Et bonsoir à tous, et cette fois je suis en compagnie tout simplement de Fabien Serrault. Bonsoir Fabien, je vais te laisser te Bonsoir. présenter juste après bien sûr, mais juste rapidement, j'en ai parlé un petit peu en présentation, mais pour YouTube, c'est une discussion, donc c'est pas vraiment une interview, ça va être une discussion plus entre voilà connaissances, puisque Fabien était mon contact, l'un de mes contacts chez Blizzard, concernant la section e-sport, mais on va parler de pas mal de choses ce soir, donc je vais te laisser te présenter un petit peu mon cher Fabien. J'espère que tu vas bien en tout cas, parce qu'on a beaucoup de Je vais choses à se très bien, dire. merci. Bonsoir, bonsoir Maga, bonsoir à tous. Très content d'être là et d'avoir l'occasion d'échanger sur tous ces sujets. Et donc gros programme, préparer le café, les boissons énergisantes. On est là pour un petit moment. Et premier gros disclaimer, j'ai entendu Maga qui l'a déjà dit, hein, je suis ex-employé, mais j'ai toujours une entre guillemets une clause de loyauté envers l'entreprise, donc je vais pas pouvoir donner des informations confidentielles. Et l'autre chose, c'est que mon avis n'engage que moi. Alors vous avez dû voir un peu ce bullshit sur les comptes Twitter, mais c'est dans le sens où je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses ou tout le savoir sur ce qui se passe sur Blizzard en interne. C'est une énorme machine, il y a beaucoup d'employés, il y a beaucoup d'interactions. Il y a très peu de personnes, ou voire personne qui a la vérité absolue sur ce qui se passe, pourquoi les décisions sont prises. Donc après moi je vais exposer mon point de vue avec les informations que j'ai et que j'ai eues à l'instant T quand elles ont été faites. Mais voilà, ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai, ce n'est qu'un avis. Sachant Voilà. que c'est important de le redire aussi, puisque tu l'as dit, Blizzard c'est une très grosse entreprise, on va avoir l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vais en profiter pour parler un petit peu du plan de la soirée, puisque comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses, hein. Vraiment, c'est pas juste le café, c'est le thermos qu'il faut ramener, puisque donc on va commencer. Fabien va évidemment se présenter un peu plus en détail, son parcours, etc. Comment a-t-il rejoint Blizzard, comment s'est passé son début chez Blizzard Entertainment, enfin chez Activision Blizzard Entertainment du coup. Et ensuite, comme je l'ai présenté un petit peu, c'est tout simplement surtout l'e-sport dans lequel tu étais. Donc on va revenir un petit peu sur les HGC, les Heroes Global Championship. Donc l'e-sport d'Heroes of the Storm officiel par Blizzard de 2016 à 2018. Donc les 3 ans, les 3 années. Parce qu'on oublie un petit peu la première année qui était 2016 parce que c'était un format un peu différent. Mais c'est 3 ans les HGC. Beaucoup à dire sur le 2016, on va bien se marrer. Clairement. Il y a quelque chose d'un peu plus triste, bien sûr, puisque ça sera la dernière année, on va dire, chez Blizzard, la fin d'année chez Blizzard, avec notamment la fermeture de Versailles. Ce qui va nous amener la transition toute faite, bien sûr, sur la place d'Activision dans l'entreprise. Donc ça sera pas que du Heroes non plus, hein. Il y aura d'autres sujets, même si c'est principalement Heroes évidemment. Donc la place d'Activision dans l'entreprise, les controverses qui touchent Blizzard depuis maintenant 2 ans, on va dire, 2-3 ans. Donc voilà, il y en a plusieurs, hein. Là j'ai mis les controverses, mais il y en a plusieurs. Et également tout ce qui est actualité de Blizzard et le futur de Blizzard. Et bien sûr on prendra aussi des questions et réponses tout au long de la soirée, mais vraiment à la fin on pourra davantage se reposer sur le chat là-dessus. Donc voilà, j'arrête, je te donne la parole maintenant, mais c'est pour bien rappeler un petit peu ce qui va se passer tout au long de la soirée. Je le remettrai tout au long de la soirée aussi. Non Alors, mais super, et puis voilà, si tu as moyen de faire économiser ma voix et de m'interrompre de temps en temps pour ajouter des éléments de réponse, vas-y, parce que c'est vrai que j'ai la tendance à beaucoup parler, un petit peu comme toi, donc c'est bien que tu sois là pour m'empêcher de monopoliser la parole. j'irai Du juste, coup, excuse-moi, ouais, juste vas-y. avant, c'est que je sais que des fois tu vas employer des termes anglais, puisque forcément tu étais beaucoup en C'était contact. pour Donc les sous-titres, t'as dit que c'était sous-titré sur YouTube, oui, donc oui, comme oui, ça oui. sera automatique, Oh, nickel, il n'y aura même pas besoin de même pas, sous-titres. parce que comme c'est Non, des non, mais je sous-titres dirai les mots français, français. mais je le redirai derrière aussi, mais voilà, pour que ce soit plus compréhensible, mais je ne te couperai pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Voilà, bon bah du coup, rebonsoir à tous, Fabien, 35 ans, gamer depuis que j'ai 5 ans. Alors d'après moi c'est grâce à mes cousins, si tu écoutes mes parents c'est à cause de mes cousins. Ils m'ont fait découvrir Warcraft 2. C'était le premier jeu vraiment sur PC auquel j'ai joué. Je me souviens, mon cousin amenait ses disquettes chez nous, chez nos parents, pour nous montrer ses sauvegardes où il était. Il a entraîné mon père là-dedans. Donc mon père qui était pas du tout joueur s'est mis à jouer à Warcraft 2. Il n'a fait que la campagne humaine. Il refusait de jouer les orques parce que c'était les méchants. Oh, Et mon terrible. père avait la particularité d'avoir un gameplay, on va dire, assez particulier dans le sens où il voulait perdre aucune unité.
Donc il jouait à la vitesse mini, au ralenti, pour pouvoir heal et faire et micromanage toutes les unités. Donc il y avait des missions d'ailleurs où tu pouvais, il y avait notamment une mission où tu faisais un débarquement avec des bateaux et tu devais passer au milieu de tour baliste et tu étais obligé de perdre des bateaux. Et mon père, je pense, avait recommencé 150-200 fois la mission pour espérer ne pas faire qu'un bateau ne coule pas, ne pas avoir de pertes, mais c'est impossible. Voilà. Donc Warcraft 2, c'est là qu'a commencé l'amour pour le Blizzard. J'ai fait bien sûr les Diablo 2, Ponçage en bonne et due forme. Le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Warcraft 3. J'ai joué aussi de manière compétitive. J'avais fait la Coupe de France et les WCG.fr. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré dans toutes les étapes qualificatives, dans toutes les LAN qualificatives, c'est là que j'ai rencontré Tristan, TRQR, qui porte très bien son nom, puisque à chaque fois qu'on s'est rencontrés, il m'a fait des Tower Rush. Il jouait humain, je jouais Night Elf, donc il m'a Tower Rush la tête. Il m'a mis des grosses pâtées comme ça, donc je le retiens. C'est là aussi que j'ai rencontré les Lèges et les Yogo, enfin tous les noms de la scène française qui était à l'époque sur Warcraft 3. En ayant fait les WCG.fr et les SWC.fr, je me suis rendu compte que j'étais pas assez bon comme joueur. C'est un constat assez simple. Du coup, j'ai décidé de passer de l'autre côté, côté organisateur. Et un petit peu par hasard, un jour, j'ai été contacté. Je travaillais dans le monde de la nuit sur Lyon. Et il y a un ami à moi qui m'a contacté qui me dit: oui, toi, t'aimes bien les jeux vidéo. Il y a une association, là, Lyon eSport. Ils cherchent des gens qui connaissent un petit peu, notamment pour avoir des dotations pour leur première édition. Donc c'est là que j'ai d'abord été donné un coup de main comme ça à Lyon eSport et je suis resté plusieurs années jusqu'à la fin de devenir président, jusqu'à la Lyon eSport 5. Donc c'était la première édition où on est passé de petite salle à vraiment un truc plus grand avec une scène, avec un peu des animations, avec des stands. Voilà, il y avait vraiment cette volonté de grandir. Et j'ai quitté l'association ensuite, mais l'association, pour ceux qui connaissent et qui savent un peu, est une très grosse association maintenant au niveau national qui organise des très gros tournois avec une super orga. Malgré tous les problèmes de DDoS et autres qui sont pas de leur faute, mais voilà, ils les subissent un peu. Mais je suis très content pour eux que cette association ait continué et que l'influx qu'on a mis, enfin le petit coup de pouce qu'on a mis au début ait permis d'avoir un truc qui est aussi dominant et prédominant dans le paysage français au jour d'aujourd'hui. Côté études, super simple, ceux qui voudront avoir tout le détail, ils iront voir mon profil LinkedIn, Fabien Serrault, vous irez trouver. Mais de notable, j'ai fait un BTS informatique, donc théoriquement je suis censé être capable de faire un réseau et programmer. Dans la réalité, si tu mets devant du C++ ou du C# à l'heure actuelle, je fais direct Jean-Pierre, je fais l'appel à un ami. C'est même pas la peine. Et j'ai fait aussi Gamagora, donc à l'université Lyon 2, donc c'était en un an. C'était un DU de game et level design. Donc j'ai aussi des notions de game level design. J'avais cette volonté de travailler dans le jeu vidéo. Ça s'est pas fait. À côté de ça, j'ai des opportunités. J'ai monté une petite boîte dans le vin, d'achat-revente de vin en ligne avec des animations, dégustation vin chocolat. On faisait des soirées avec les BDE pour leur gala. On fournissait le champagne, etc. Et un jour, un peu par hasard, ma copine me dit: tiens, il y a un poste chez Blizzard. Là, j'ai vu une annonce passer, programme manager e-sport. Donc moi, c'était mon dream job. J'ai c'est bizarre, hein. Je sais même pas la peine, ça va pas le faire. Elle me dit: qu'est-ce que ça te coûte de postuler? On essaye. Donc je regarde, ça me correspond bien, ce qu'ils attendent. Je dis ok, bon, on y va. Donc c'était en 2015. Beaucoup de chance, elle m'aide, elle maîtrise Photoshop. Donc en fait, elle C'est m'a fait important. Très très important. important. Faut bien s'entourer. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Elle a beaucoup de qualités, mais là, celle-là, elle a été déterminante. Donc elle m'a photoshopé. Vous allez voir votre profil StarCraft 2. Vous avez tous les hauts faits, toutes les parties que vous faites, etc. Et vous imaginez qu'elle a tout supprimé et en fait, elle a remplacé avec des infos personnelles pour en faire un CV en fait. Donc mon profil de joueur était mon profil et à la place de l'icône en haut à gauche, c'est ma photo. À la place d'avoir mon level, c'était mon âge à cette époque-là. Donc elle avait vraiment fait le truc. Et pareil pour la lettre de motive, elle a pris le fond du site web de StarCraft 2 et j'ai rajouté mon texte de lettre de motive par-dessus. Donc coup de chance, voilà, ça s'est passé. J'ai fait les entretiens. J'ai les ressources humaines au téléphone qui me disent voilà, il y a eu 1500 applicants pour le poste. Je dis donc là, ça a vraiment fait la diff. Elle me dit: ton CV, il a tout de suite été repéré. Je me suis dit: bon, là, ça permet de sortir du lot, c'est cool.
On fait tout le processus d'entretien, donc plusieurs entretiens, je passe les détails, vous connaissez, grosse boîte, c'est super long. Et au final, tu devrais quand même le rappeler parce que je pense que, enfin même moi j'étais sur le cul quand même en l'apprenant, donc je pense que tu devrais quand même le dire. Parce que c'est pas un seul entretien. Super long, plusieurs mois, il y a plusieurs entretiens, puis on sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Il y avait un entretien notamment avec le manager et une autre personne, et il y avait un good cop, bad cop, donc c'est pareil. Gentil mauvais flic aussi, évidemment. voilà, bien sûr, et puis à l'époque aussi tout en anglais, quoi, parce que c'est une boîte voilà, qui la langue officielle est l'anglais, même si c'est à Versailles. La langue étant l'anglais, à l'époque j'étais pas aussi bon. On peut dire que je suis excellent aujourd'hui, mais voilà, c'est pour moi un tout nouveau, nouvelle façon de faire, comment exprimer tes idées en anglais dans une langue que tu maîtrises pas forcément. Donc ça a été un peu compliqué. Je vais jusqu'au dernier round et puis comme ça arrive, je suis pas pris. Voilà, ils prennent quelqu'un d'autre. Combien Donc, de rounds par contre? Parce qu'il me semble que c'est assez monstrueux. Je sais plus parce que j'en ai refait après quand ils m'ont recontacté. Ah oui, on d'accord. spoil un peu la suite, mais donc ça le fait pas. Donc grosse déception. Voilà, je me dis bon, en tout cas ils me disent voilà, regarde votre CV sur le côté, on vous rappelle si on a un truc. Ouais. Je me dis les banalités, bon, ça va être classement vertical dans la poubelle. C'est bon, merci. Bon, merci, bonsoir, bon week-end. Et puis les mois passent. Entre temps, je trouve un autre boulot dans une boîte de street marketing où je suis régisseur événementiel. Donc, je vais faire des animations à travers toute la France, dans les magasins, en dehors des magasins. Donc, les animations que vous voyez, les distributions de flyers, les dégustations dans les magasins, tout ça. Donc, on gérait tout ça. Et puis, ils me recontactent et ils me disent, au bout de quelques mois, en me disant, bah, la personne qu'on a prise à ta place, elle n'a pas fini sa période d'essai. Elle a décidé de partir. Donc, est-ce que ça t'intéresse toujours? Donc là, bon, t'as un peu l'ego qui entre en jeu. Tu te fais un peu désirer. Tu vois, ouais, bon, là, je suis sur un truc, les gars. Va falloir être gentil, tout ça. Mais intérieurement, t'es comme un fou, quoi. Et donc, on refait les entretiens. C'est reparti. Puis ça redure, tu vois. Je me dis bon, je suis encore pas tout seul sur le truc. Il y a encore d'autres personnes. Ça dure. Eux aussi, ils se laissent désirer. Ah ouais, alors, tu fais le premier entretien, mais après quand ils te la remettent à l'envers, quand tu refais 15 entretiens, tu te dis ouais bon en fait c'est autant pour moi. Et puis ils me font visiter les locaux. Ils m'amènent pour les locaux, donc ce qu'ils appellent un peu c'est l'entretien de culture fit pour voir si on est en accord, aligné avec les valeurs du reste de l'équipe. Et donc je me pointe et puis moi je connaissais pas du tout, donc en fait c'est la dernière étape, c'est juste pour voir s'il y a un veto fort d'un membre de l'équipe, sinon c'est validé la candidature. D'accord. Et moi je débarque, ne sachant pas où on en est dans le processus, je mange avec mes collègues et je leur dis vous envoyez d'autres des mecs parce que bon là ça commence à faire long et puis là je fais l'aller-retour, bon je comprends pas trop et puis ils me disent donc ils se prononcent pas trop mais ils me disent oui bon c'est quand même bien parti. Je rentre chez moi, donc à l'époque j'étais sur Lyon, donc je reprends le train dans l'autre sens. Je rentre chez moi, le soir même, le manager me contacte et me dit, contacte à 20h, il me dit je peux t'appeler, je fais oui, pas de souci, je suis dispo, même à minuit. 20h, pas de problème. Les droits du travail, vous connaissez Pas de problème. Et Hello qui m'appelle, il me dit voilà, je vais t'offrir le job, tout ça. Donc super, ça tombait, c'était début février. Je fais ok super. Il me dit, tu peux peut-être rappeler l'année ou pas 2016. Donc j'ai postulé pardon début 2015 et ma date de début c'était le 1er mars 2016. Voilà, donc un peu plus d'un an pour rejoindre. Souvent les gens me disent ouais il est rentré parce qu'il connaissait quelqu'un ou machin. Bah non, c'est l'opportunité, la chance d'avoir ma copine qui m'a permis de faire un petit peu la diff sur CV diff ou résumé diff comme on dirait. Mais du coup après ça a été un peu pas la croix à la bannière, mais parce qu'il y en a où ça arrive à tout le monde. Quelqu'un de très proche m'avait dit l'échec fait partie du processus avant le premier refus, et en fait oui c'est vrai, c'est l'esprit Coubertin non mais il n'y a qu'un poste pour 1000 ou 1500 personnes qui postulent, donc il y a 1499 déçus pour un mec ou une nana qui est contente, voilà. Donc du coup effectivement du moment où on assimile ça que l'échec fait partie du processus, quand il y a la mauvaise réponse, on se dit bah au moins il y a quelqu'un d'autre qui est heureux. Puis t'as essayé. C'est super chiant personnellement, tu te dirais pourquoi pas moi, tu vois, mais au moins il y a une autre personne qui est heureuse. Voilà, donc date de départ, date de début chez Blizzard 2016, où là j'ai postulé pour l'offre de programme manager, donc manager de programme. Donc les programmes, qu'est-ce que c'est un peu comme chef de projet
dans le sens où un programme, on considère que c'est un projet qui n'a pas de durée définie et qui n'a pas un périmètre défini, donc qui peut être extensible et qui n'a pas de date de fin. Voilà. Et le programme eSport Heroes en 2016, il n'y avait pas de date de fin. Il n'était pas défini non plus, parce qu'on va en parler justement, c'était l'ancienne version du HGC qui a ensuite migré vers la nouvelle version, donc c'est bien ce que je dis, le périmètre peut changer, donc c'est pour ça qu'on appelle programme. Donc j'ai postulé pour ce poste de manager programme, et je suis rentré manager de programme junior. Ça aussi c'est un compromis qu'il a fallu faire, c'est-à-dire qu'il considérait que j'avais pas assez d'expérience, donc je suis rentré en tant que junior, donc le cran en dessous. Ouais, voilà. ouais. Ça se ressent aussi au niveau salaire, mais bon après je me suis dit voilà, il y a un moment, ça fait plus d'un an, il faut faire des compromis. Donc on les a fait, voilà. Donc date de début 1er mars 2016. Alors, ce qui est voilà pour moi, j'espère que c'était pas trop long comme présentation. Généralement en entretien je suis plus court, mais là on a le temps. Pas de souci, sachant qu'il y a une petite anecdote qui est très rigolote je trouve, très insolite, puisqu'en fait le monde est assez petit. Puisque fin 2015, donc le format des championnats du monde d'Heroes, etc. était très particulier. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un système en fait de ce qu'on appelle ça ressemble un peu à Dota, on va dire. C'est des majors en fait qui vont des gros tournois qui permettent de se qualifier pour un gros tournoi d'après, qui permettent finalement d'arriver au gros tournoi mondial qui était la BlizzCon. Et du coup, moi j'avais commencé à Cast en 2015, mi-2015 à peu près. Et j'avais fait le TGS au niveau e-sport, qui était organisé au niveau e-sport par justement l'association de Lyon e-sport. Et du coup, ils avaient aimé ce que j'avais fait. Et donc, en 2015, j'avais été animateur pour la Lyon e-sport. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, on s'est croisés là-bas. Et c'était Météora, donc le responsable. Enfin, tu connaissais tout le monde de toute façon chez Lyon eSport, mais globalement, en fait, ils nous ont fait nous rencontrer, puisque au final, tu rentrais chez Blizzard, et à ce moment-là, c'était sous NDA, on ne devait pas en parler, tout ça. Et donc je rappelle, c'est non-divulgation, tout simplement, c'est un accord de non-divulgation. Et du coup, on s'était déjà croisés, et au final, on a tous les deux plus ou moins été liés à Lyon eSport, donc c'est assez drôle à ce niveau-là. Et on a commencé au final, parce que moi j'ai pas pu commenter, les seuls mondiaux que j'ai pas pu commenter d'Heroes, c'était la BlizzCon 2015 au final, qui était fermée. Donc c'est assez drôle, parce qu'au final, vraiment, mon premier mondial est en 2016, donc c'est marrant le parallèle, le croisé, je trouve. Et maintenant que tu en parles, je me souviens effectivement de la conversation où j'avais d'ailleurs commencé à dire vous étiez deux. Oui, il y avait ça. Il y avait ça, exact. Et je vous avais demandé, du coup, j'en avais profité. J'avais la possibilité, avant même de commencer, d'avoir un retour sur la scène. Et je vous avais demandé, en termes même d'équilibrage, qu'est-ce qui va pas dans le jeu, cette scène e-sport, qu'est-ce que vous verriez différemment, des choses comme ça. Donc, c'était une première opportunité pour moi, une première chance d'avoir un retour avant même d'être dans l'entreprise. Ouais. Et du coup, au final, c'était donc ton début chez Blizzard. Donc on va pouvoir attaquer peut-être justement le début d'année 2016 au final, avec un format, même avant que tu arrives, qui était sur le changement, on passait de cet effet de major vers une transition où il y avait encore des majors, mais c'était tout simplement 3 mondiaux déjà, 3 mondiaux avec le dernier à la BlizzCon, mais 3 mondiaux. Je crois que c'était Séoul le premier, Spring Split. Spring. Donc, c'est ça, Spring. Donc Spring, c'était tout simplement le championnat du monde de printemps, ensuite championnat du monde d'été, ensuite championnat du monde d'automne. Championnat du monde d'automne qui pouvait se conclure, qui tout simplement s'est conclu à la BlizzCon. Et donc, toi, tu as commencé pour le Spring Split en gros. J'ai commencé pour le Spring Split, sachant qu'en plus, je commence le 1er mars et Katowice est 3 jours après. Ah oui. C'est le 4, 5, 6 mars. Qui était un major, je crois, qui était un major pour qualifier pour Séoul. Pour Séoul, ouais. Et j'arrive et mon manager, pareil, même blague, quand il m'a appelé à 20h, il me dit... à 20h encore. Non, mais il me dit, tu fais quoi ce week-end? Je fais, pas grand-chose, rien de prévu. J'avais prévu de redescendre sur Lyon parce que j'étais... pendant un mois, on avait la chance d'être logé à l'hôtel par Blizzard, le temps de trouver un logement sur place. Et du coup, j'avais prévu de rentrer chez moi parce que passer le week-end à l'hôtel, c'est pas forcément super cool. Clairement. T'as pas de PC, rien, pas internet. C'est à part le wifi de l'hôtel, t'as envie d'être chez toi quand t'es gamer. Et il me dit tu fais pas grand chose, viens chez moi, on se fait une petite viewing party, Katowice, Heroes.
Je fais bon, bah, ok, c'est parti, on y va. Ok. Donc on se retrouve, 20 on heures. était, tous ceux qui n'étaient pas partis à Katowice, parce qu'il y en a qui étaient là-bas pour supporter l'événement, parce qu'il y avait StarCraft et Heroes. Et en fait, quand j'ai rejoint, ils avaient un besoin particulier pour Heroes. Et j'ai eu la chance aussi de mon parcours d'avoir fait beaucoup de MOBA et d'avoir été fan de Blizzard. Via Lyon eSport, faire League of Legends, j'avais une connaissance entre guillemets de cette scène-là et des besoins qu'il y a dans la scène. Et mes collègues, eux, ils étaient plus soit StarCraft, soit World of Warcraft, soit Hearthstone. À l'époque, il n'y avait pas encore Overwatch et l'Overwatch League. Donc du coup, ça tombait bien que je sois là comme profil. Donc eux étaient un peu en mix. Ils s'étaient un peu répartis la franchise à trois et chacun aidait, mais c'était pas aussi bien que s'il y avait une ressource dédiée 100% du temps pour Heroes. Euh, donc je suis chez lui, on regarde les matchs, tout ça. Donc c'était un autre temps. Hein, on va dire en termes d'où on était Heroes à cette époque-là. Et je me souviens notamment quand Dignitas gagne. Et qui soulève le trophée où on voit l'étiquette du prix sur le trophée. Alors, Et Fabien est là, très très Joseph méticuleux. qui facepalm direct, tout le monde fait oh là là et tout. Et du coup, on avait ensuite, c'est marrant parce que c'est les petites choses, on avait ensuite dans nos to-do list et dans notre checklist d'événements, Enlever il y avait un l'étiquette. truc check price tag. Et on devait vérifier s'il n'y avait pas d'étiquette de prix sous les trucs. Voilà. Vous pouvez en voir la VOD. Je l'ai revue d'ailleurs quand j'ai préparé l'émission. Je regardais et on la voit bien. Hein. Et on voit même à un moment Bekri, par professionnalisme, il essaye de cacher un peu. Mais bon, les plans caméra sont. C'est pris par en dessous, il y a rien à faire, tu la verras quoi qu'il arrive. Donc, epic fail, voilà, ça arrive. À l'époque, il n'y avait pas trop livestream fail, mais sinon, on aurait été sur Reddit dans livestream fail à 100%. Mais on l'a été plus tard, Oui, notamment c'est ce avec que j'allais un dire. autre trophée Dignitas, AGC. encore. Les trophées Ouais, et Dignitas, c'est quelque chose. Dignitas, hein, voilà, pour parler d'un autre nom d'équipe, mais non, mais ouais, où ils nous avaient le trophée. Bon, ça on en reparlera, mais moi je m'étais opposé à ce trophée. J'avais dit, c'est la porte ouverte à une connerie, c'est sûr que ça Zaelia, va mal se passer. on Et voilà, t'embrasse. et je vois soulever le trophée et je vois le truc qui tombe, je fais bah voilà, je l'avais dit, t'as pas envie de faire le mec, mais je l'avais dit, regardez l'email là, je l'avais dit dans l'email que ça allait être le caca. Et ça n'a pas loupé. Donc, cet événement-là, donc qui reviennent. Euh, et puis, en fait, mon chef m'a dit, de toute façon, Fabien, je te prends, t'arrives, je te prends et je te mets dans le grand bain. Je te lâche, voilà. Pas de bouée, pas de brassard. Et on va voir si tu sais nager. Voilà. Alors, Débrouille-toi. Donc, juste, on fait un peu. Ouais, vas-y, ton pardon. patron, il me semble, c'était un des deux que j'avais rencontré à la DreamHack, il me semble, 2016. C'était les C'est grands-papas de Bernd StarCraft. Boxman, Ouais, c'est ça. mon Ok. manager, qui est ceux qui l'ont croisé, c'est un géant qui fait Ouais, un peu plus d'1m90, très costaud, ça m'avait impressionné. Oui. qui était un des deux entre guillemets fondateurs du département e-sport parce qu'ils sont lui et Marc Olbert, C'est ça, c'est les c'est deux. les deux C'est les deux, il me vieux de la semble. vieille chez Blizzard qui en tout cas en Europe, ont fait partie de l'aventure e-sport depuis les prémices, depuis le tout début. Ils étaient que deux à l'époque, et puis après Depuis ça, StarCraft ça 1, a quoi. grandi avec le temps. Euh, donc il m'a dit voilà, tu vas apprendre à nager, puis on va espérer que ça va le faire. Donc vous imaginez dans une La pression. voilà, on arrive donc tout se fait en anglais, donc on apprend sur le tas aussi, et il y a un peu ce qu'on appelle l'onboarding, donc il y a quelqu'un qui vous apprend toutes les ficelles, où sont toutes les ressources, comment sont les processus, comment on travaille, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Voilà, quand c'est qu'on envoie un email qui on met en copie en fonction du sujet, blablabla. Donc toutes ces petites choses-là, on fait le tour, on va voir les ressources humaines, les finances, on fait son setup, voilà, toutes ces petites choses-là. Et c'est aussi une époque où Heroes, il y avait un rythme de publication de contenu assez élevé aussi. Il y avait des héros régulièrement, Toutes les 3 il y semaines. avait beaucoup de choses toutes les 3 semaines. Donc je faisais partie des réunions aussi pour ça, en plus de toutes les responsabilités côté e-sport. Et puis il faut pas se mentir, il y a eu des regrets qui ont été émis côté européen assez rapidement, c'est que le format qui avait été validé du coup, parce qu'il était validé à fin 2015, le format 2016, en fait il était quasiment intenable. C'est-à-dire que on avait des qualificatifs
quasiment toutes les semaines. Les online cup pour se qualifier pour les majors. C'est vrai. Ouais. Il y en avait quasiment toutes les semaines et c'était tellement bien pensé, et je mets le bien entre guillemets, que j'ai noté d'ailleurs qu'il y avait des qualificatifs pour le majeur d'après qui se passaient avant le premier major. Exactement. Voilà. Donc c'était les gars, ils étaient même pas allés au premier major, qui se qualifiaient déjà pour le deuxième major. C'était marché sur la tête. C'est vrai que c'était assez monstrueux. Petit rappel, hein, du coup, il y avait 3 mondiaux. Chaque mondiaux, sachant qu'il y en avait un dans chaque région au final, puisqu'il y en avait. Le premier était en Corée, donc au niveau Asie. Le deuxième était à la DreamHack Summer, si je dis pas de bêtises, donc c'est Jönköping, je crois le nom, enfin donc en Suède. Jönköping, ouais. C'est ça. Et le troisième du coup était tout simplement aux États-Unis, BlizzCon. Donc ça faisait 3 mondiaux, et pour chaque mondial, donc il y avait 2 majors qualificatifs, donc chaque major gagnait, qualifiait l'équipe gagnante aux mondiaux, donc ça faisait 2 majors pour 2 qualifiés. Et avant, donc, les qualifiers online, comme tu en as parlé, donc c'est vrai que ça faisait... c'était... Il y en avait 3 de qualifiers, donc c'est quasiment toutes les 3 semaines. Et quand on voit le planning 2016, donc suivant Katowice, quelques semaines après, j'ai plus les dates exactes en tête, il y a le Spring Finals en Corée, où là, il y a entre guillemets les premières... pas les grosses décisions, mais les premières décisions fortes que je dois prendre, c'est-à-dire que... Le format de l'événement est assez court, et du coup la production a décidé d'avoir 2 streams, stream A, stream B, et la particularité de la France pour le Spring Finals pour Séoul, ouais c'est ça, je me rappelle. Pour Séoul, il y avait deux streams, ouais. Et du coup il y avait 2 web TV, et j'ai dû faire l'arbitrage après 2 semaines dans le boulot, devoir faire l'arbitrage pour dire bon, alors telle personne a tel stream, enfin tel match sur le stream 1 et ensuite stream 2, et que ça crée pas de problème. Donc c'était le début. J'étais content parce que c'est vrai que pour moi, et je pense que tu seras d'accord, ça a toujours été mon cheval de bataille entre guillemets, les streams régionaux et en langue, et je me suis battu tout au long de ma carrière entre guillemets dans l'e-sport pour qu'ils prennent de plus en plus de place, parce que c'est super important pour moi, et je suis content de voir que dans d'autres écosystèmes, quand on regarde League of Legends, la LFL et tout l'engouement qu'il y a autour de la Capcorp et des choses comme ça, quand le stream français fait 10 fois le score du stream officiel anglais, voilà, on se dit que peut-être on avait peut-être raison à l'époque. Mais du coup voilà, j'étais content, il y avait les language streams, j'interagis avec des Coréens, donc pareil, des gens, ils t'envoient des mails, donc il y a un décalage bien sûr avec la Corée, quand il est 9h du matin en Corée, il est 18h là-bas. Ça m'arrivait de répondre dans la journée, genre midi, 13h heure française, et le Coréen me répond instantanément. Je dis, je fais le calcul dans la tête, je dis attends, c'est 13 plus 9, 22, le mec il répond instant à l'email, qu'est-ce qui se passe? Le droit du travail en Corée du Sud. Quand on les fréquente plus souvent, tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas de problème, c'est normal chez eux, il y a pas de... C'est des petites anecdotes comme ça où c'est parce que on va parler de Mike, mais voilà, il y a des fois où Mike étant un très très gros fan de l'e-sport, Mike Morheim, Mike Morheim, donc président et fondateur, CEO de Blizzard Entertainment, des fois il écrivait genre des petites questions, genre ouais, c'est combien sur place le prix du ticket? Et c'est 3h du matin en Corée, dans les 20 minutes il y avait une réponse. C'est genre limite, tu sais pas comment, mais ils auraient mis une alerte sur leur téléphone qui les réveille dans la nuit. C'est Mike Marais m'a envoyé un email, il faut répondre dans la foulée. Donc et puis c'est marrant parce que ils répondent et puis font, si t'as une autre question, on n'hésite pas Mike, hein, on est là, dispo, pas de problème. Mais il a des baguettes pour ouvrir les yeux, c'est parce qu'il était en train de dormir. Si tu veux faire un petit coup de téléphone pour que je t'explique, y a pas de problème, hein, moi je prends le temps Mike, hein. Voilà. Donc c'était Spring Finals qui s'est bien passé. Bon, c'était de loin pour moi parce que j'étais pas sur place. C'était infernal, hein. 2 semaines. Le rythme par contre. Hein. Pour nous, c'est en décalé, hein. Ouais. C'est forcément. Et c'est encore sur YouTube. Les replays sont encore sur YouTube d'ailleurs. Mais... Ça, je suis pas allé voir parce que je me souviens, mon investissement à l'époque n'était uniquement sur les language stream. J'étais encore trop jeune dans l'entreprise pour avoir vraiment mis les mains dedans, aider plus que ça. Oui, donc tu gérais toutes les en gros, tu avais géré le plan A, plan B pour pas que français, hein, qu'on soit clair, c'était pour tous les langages. Pour tous les langages, ouais, parce que du coup, vu que
en Europe, on a le plus de langues par rapport aux autres régions. Quand on fait le découpage, que ce soit Amérique du Nord, même Amérique du Sud ou même Asie, il y a plus de langues de manière générale dans En l'Europe. Europe, ouais. Donc, c'était logique que la personne qui déjà gère 80% des langues gère 100%. C'est pas non plus déconnant. Donc ça, c'était pour le Spring Finals. Ensuite arrive le premier Summer, donc un peu, Summer Regional. C'était Europe Summer Regional, la Ça. nomenclature. C'était Leicester, ça se passait à Leicester au C'est UK, vrai, donc en Angleterre. Ouais. en Angleterre, ouais. Et du coup, j'y vais avec un collègue à moi, donc qui était pareil lui aussi programme manager, donc même niveau que moi. Et c'était la première fois qu'ils envoyaient des gens sans entre guillemets supervision, qu'il n'y avait pas un de nos deux managers au-dessus qui était présent. Parce que le fait que l'e-sport grandisse chez Blizzard, il y avait de plus en plus d'événements. Certains étaient allés être de manière quasiment mathématique, allaient être un jour en même temps. Et donc du coup, il y a personne n'a le don d'ubiquité, donc les managers pouvaient pas être dans deux pays différents en même temps. Donc Logique. c'était un peu le. Donc on part tous les deux. Donc premier événement pour moi dans le sens où pas premier événement parce que j'en avais organisé d'autres, il y a la Lyon eSport qui était assez gros en termes de nombre de joueurs, en termes de nombre de streams, tout ça, donc ça c'était pas un problème. Mais là c'est la première fois vraiment où tu as une équipe de production professionnelle qu'il faut manager. Et alors, les joueurs pros, les talents, ça voilà, on pourrait en passer des heures sur les talents. C'est pas seulement Heroes, mais les talents de manière générale, donc les casters. Mais aussi, voilà, on arrive sur place et moi je suis un peu en train de regarder mon collègue parce que lui a plus d'expérience, me dire ok, c'est quoi la barre de qualité de Blizzard, où est-ce qu'on est, est-ce qu'on va vraiment dans le détail, est-ce qu'on les embête surtout, qu'est-ce qu'on laisse passer, comment on se comporte via le partenaire, parce que c'est vrai que c'est nous qui payons la production, mais voilà, est-ce qu'on est vraiment donneur d'ordre ou on fait vraiment plus dans le sens c'est un partenariat, on écoute ce que vous avez à dire, si vous avez des idées créatives, on les valide ou non. Donc il y avait tout cet apprentissage-là qui se fait sur place, où on se dit ok, est-ce que là je suis pas en train de marcher sur les pieds de ce mec-là gratuitement? Est-ce qu'il aurait fallu que justement je fasse plutôt un pas en arrière? Donc l'événement dans l'ensemble, côté production, au premier jour, je crois qu'il y a encore les VOD aussi terribles. L'ingé son, voilà, je sais pas, il a eu son diplôme dans un Kinder sur le jeu. Terrible. Le mec, il oubliait de mute les micros une fois que les casters étaient plus live, donc il commençait, des fois, t'entendais, ils étaient pas contents, ils disaient putain c'est la merde, tu l'entendais en live sur le. Il oubliait, il mettait le son à fond, donc du coup ça faisait un larcène. Enfin bon, c'est un carnage. Les VOD là en version anglaise. Alors toi, tu l'as peut-être pas ressenti parce que tu avais juste le stream dans le son, mais sur la version anglaise. C'était une folie. Moi je me rappelle du clean feed par contre, et c'est vrai que c'était catastrophique hein, le clean feed entre, entre surtout. Parce que Blizzard a mis un peu de temps au 1080p sur les clean feed. Ouais. un peu beaucoup de temps. On est resté sur le 720p très longtemps. Aussi, pour le comment du pourquoi, mais ouais, il y avait une raison pourquoi on n'est pas passé au 1080p tout de suite. Et le son était sur les clean feed. Disons que le clean feed, on sentait qu'on était un peu la dernière roue du carrosse quoi. C'était vraiment le live principal le plus important et le reste bon voilà, prenez ça et prenez les restes quoi. Alors c'est un des trucs aussi que j'ai essayé d'améliorer à travers le temps, notamment on avait mis en place des systèmes de tests avec vous en amont. Le jour des répétitions où il y avait les tests avec vous, justement où vous receviez le clean feed et vous pouviez faire des retours, qu'on puisse se calibrer, que ce soit en niveau son ou autre, et on avait mis en place des canaux dédiés avec vous aussi. Et oui, d'ailleurs, en live. D'ailleurs, petite anecdote, c'était ESL en 2015 qui gérait principalement les tournois et du coup il gérait encore les majors aussi sur le début 2016 puisque Katowice, il me semble que de toute façon c'était ESL et autres. Et donc c'est une anecdote, on s'en fout un peu, mais justement dans ces conférences pour tous les regional streams, donc pour tous les, par exemple les Allemands avec, il y avait Nomi, etc. Enfin il y avait tout le monde. Ouais. Et pour le coup, un de nos admins du coup ESL, le premier admin ESL avec qui j'ai été en contact, c'est AlphaCast. Voilà, c'est une petite anecdote. Exact. Oui, je me souviens. C'était lui qui gérait à l'époque. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs aussi. Merci de me rappeler. Non, et du coup, c'était un peu. Et quand tu dis oui, un peu sans être la dernière roue du carrosse,
Malheureusement oui, parce que en ordre de priorité, c'était et en termes de view, c'était le stream anglais le plus regardé. Et du coup, c'est un peu lui qui passe en priorité. Et si tu as beaucoup de choses à régler sur le stream anglais, même si Clean Feed ça bug un peu, Ouais, ça priorité merde, au feed il principal. faut quand même fixer le main feed où il y a le plus de viewers. C'est un peu la règle de la démocratie, quoi. Tu fais les trucs pour la majorité, et là la majorité t'es sur le clean anglais, sur le feed anglais. Autre point aussi avec, alors c'est pas vraiment spécifique à Leicester et au qualifier du championnat du monde d'été, mais autre point aussi, à l'époque il y avait quelque chose où je pense que, je sais pas si tu as eu un impact là-dessus, mais en tout cas je pense que l'équipe e-sport a eu beaucoup plus d'impact après. À l'époque c'est vrai que le rythme, et on va en revenir aussi concernant le travail chez Blizzard plus tard, mais 2015-2016, c'est à peu près un perso toutes les 3 semaines pour Heroes of the Storm. Et moi, un de mes grands souvenirs qui date de cette période, c'était les patch notes la veille d'un qualifier où pas de pas de serveur test, pas de serveur tournoi non plus. Donc en gros, les joueurs étaient dans des conditions où chaque semaine ils avaient un qualifier. Le major, il n'y a qu'un seul qualifié pour les championnats du monde, donc le rythme énorme. À l'époque, il n'y a pas de salaire minimum, enfin il n'y a rien en fait, tu as juste le cash prize et c'est tout. Et à l'époque en plus, tu as un perso toutes les 3 semaines, donc la méta c'est une catastrophe, ça change tout le temps. Pour les joueurs pro, très compliqué, et surtout à l'époque on sentait que, enfin moi j'avais le sentiment en tout cas, que le secteur e-sport et le secteur développement étaient pas du tout en contact, parce que tu avais un tournoi organisé limite par, organisé et soutenu par Blizzard. Et la veille, t'avais un patch qui changeait toute la méta. Et au final, ça venait de nulle part. Voilà, je me rappelle de ces souvenirs, donc j'en profite. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que les conditions pour les joueurs à l'époque, pour tout le monde en fait, hein, que ce soit caster, joueur et même au sein de Blizzard, ça devait être... C'était compliqué. C'était infernal. Comme je disais en ouverture, hein, c'est que voilà, c'est un énorme rouage. Et il y a un peu aussi malheureusement, quand il y a beaucoup de monde et beaucoup de départements, il y a un effet de silo où les gens travaillent un peu la tête dans le guidon. Ils sont pas forcément au courant de ce que font les autres. Le problème, c'est que, et je peux comprendre l'équipe de Lev, c'est que quand on regarde le planning, entre guillemets, il aurait fallu éviter les majors, mais il y avait un open qualifier ou un truc quasiment toutes les semaines. Donc en fait, tu peux rien caler, quoi. Tu peux pas dire, les gars, si on fait un patch le mercredi, c'est le qualifier le vendredi. Donc qu'on le fasse la veille ou 2 jours avant, au final, ça change rien. C'était le problème. Et pourquoi il y a eu ce rythme-là aussi, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais Heroes est arrivé, il y avait quand on regarde la concurrence directe à l'époque, que ce soit Dota 2 ou League of Legends, il y avait plus de champions. Donc il y avait un déficit de contenu, entre guillemets, de champions qu'il fallait combler. Donc il fallait un rythme effréné. Et donc du coup, il fallait accélérer et sortir très très régulièrement des champions. Et un peu au détriment effectivement de la compétitivité, de l'intégrité de la compétition, parce que le jeu était la vision et la stratégie du jeu, c'était de proposer un contenu en termes de nombre de champions. Et alors on avait d'autres choses qui nous différenciaient, hein, que ce soit le nombre de maps, les talents, tout ça qu'il n'y avait pas, mais en tout cas en nombre de champions, il y avait la volonté de rattraper la concurrence directe. Donc le plus vite on y était, en tout cas c'était à l'époque l'idée, c'est plus vite on était au point où on était à peu près équivalent en termes de champions, plus facile ça serait d'entrer en concurrence directe. Si tu as 10 champions, même si tu as des maps en plus, tu pèses pas dans le game. Donc il faut aller combler ce déficit rapidement. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur ce mode de release complètement fou. Au détriment d'autres features, parce que j'en profite pour 2016 pour revenir un peu là-dessus, puisque se rappeler un petit peu dans l'idée, à l'époque le système de ban en classé n'était même pas encore là au début de 2016, sachant qu'il y avait une méta qui était Diablo Tyrande. À l'époque les purifications n'étaient pas aussi fortes et les contrôles étaient plus longs, donc je vous laisse imaginer le plaisir des joueurs. Et surtout, autre point, et ça c'était incroyable, notamment pour toi ça a dû être quelque chose aussi j'imagine, les plans de caméra où tu vois les drafts faits sur les sites tiers, genre Heroes Draft, Storm Draft, etc. C'est parce qu'il n'y avait pas de personnalisé avec draft compétitif.
Ouais. C'était quelque Alors chose. ça a été un gros cheval de bataille et ça a été super embêtant aussi côté production parce que le fait de passer par un site tiers et de pas l'avoir in-game, ça ralentissait énormément le rythme des broadcasts et les gens ils faisaient tous des emojis qui s'endormaient pendant le draft. Je crois qu'il fallait 25 minutes en moyenne entre le moment où on débutait le segment où on va attaquer par exemple la game 2 du BO5, entre le moment où on dit c'est le début de la game 2, que le host du show dit c'est le début de la game 2, et le moment où on est in-game, la game commence, c'est vers en moyenne 25 minutes. Donc c'est horrible, énorme. c'est horrible. Et ça a été vachement réduit. Vous regarderez les VOD de tout ce qui se faisait en ligue régulière. De HGC classique, donc week 1, week 2, enfin toute la saison régulière, on était beaucoup moins parce que ça a été une volonté d'aller super rapidement en jeu. On veut montrer du gameplay. Voilà, c'est cool d'avoir le draft, c'est cool d'avoir un peu d'insight au début des casters, mais on veut voir du jeu, on veut voir du gameplay. C'est ça la force de Heroes, c'est pas regarder un écran de draft pendant 25 minutes. Ça n'a pas. On avait même réduit les timers. Parce que les timers à l'époque je crois étaient 50 secondes pour chaque sélection, enfin l'horreur quoi. Enfin, le truc et à tel point que certains joueurs à la fin, et moi j'étais là en production, allez les gars tu sais que tu vas lock, arrête s'il te plaît, attends pas les 20 dernières secondes, j'ai envie de me lever de ma chaise et d'aller descendre et mettre une baffe, tu vas dire c'est bon, tout sur lock là, passe à autre chose. Mais ouais, c'était quelque chose. Et puis le studio était super petit. Quand on voit les plans caméra sur les casters à Leicester, Leicester restait tout petit. Leicester, c'était il y avait quoi, il y avait 2 mètres de plafond dans la mezzanine là où était la salle de prod, on avait mis le caster là, donc le plan caméra était super rapproché. C'était l'époque où on faisait encore beaucoup de ce qu'on appelle physical branding, donc c'est tout ce qui est de l'imprimé. On imprimait des logos et des choses qui étaient mises en arrière-plan. Pour décorer un peu, et ça en fait à terme on est passé sur du LED parce que quand vous imprimez des choses, pour tous ceux qui sont intéressés par le broadcast, quand vous imprimez des choses et que vous les mettez, il faut toujours penser aux angles de caméra parce qu'après ça limite vachement les angles de caméra, sinon on se retrouve avec des logos coupés ou des inscriptions à moitié, ou si on met si on imprime des héros en grand par exemple. Et des fois on a des grands imprimés, mais on peut pas acheter une plaque de bois qui fait 15 mètres par 15 mètres, donc il y aura forcément des coupures, et donc en fait à la caméra on va voir la jonction, donc il y a toutes ces choses auxquelles il faut penser. Et quand on a les écrans LED qu'on a maintenant, on peut afficher n'importe quoi, c'est du dynamique. Et puis le problème du branding, c'est qu'une fois c'est mal imprimé, c'est foutu quoi. Parce que quand on est sur l'événement, qu'on déroule le physical branding et on se dit zut, c'est le mauvais logo. Finito. Dommage. Donc on va essayer de le cacher dans un coin, on va modifier l'angle de caméra pour que ça se voit plus. Mais voilà, il y a énormément de contraintes, et c'était encore l'époque donc où on avait beaucoup de physical branding. Mais au final, super formateur comme événement. Sur tout ce qui est la partie relation avec la production, et du coup je suis reparti avec je sais pas combien de notes pour l'événement d'après, pour dire ok, donc on fait pas ça plus jamais, ça ok, voilà, on a compris, on fait gaffe pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est l'expérience entre guillemets, c'est ce qu'on dit, c'est l'expérience qui c'est la somme de toutes les erreurs. Voilà, il y a plein de choses on aurait voulu qu'ils se passent différemment. J'avais aidé, c'était mon premier gros événement, j'étais pas tout seul, mais où je faisais partie donc en amont du chef de projet, de vérifier que tout était bien préparé en amont. Et du coup là c'était vraiment pas le réveil, mais tu dis ok, donc oui, le baptême du feu, les attentes qu'il y avait, on est revenu, nos chefs nous ont dit on est content, au vu des cartes qui vous étaient distribuées, vous en êtes super bien sortis. Voilà, maintenant à vous de se dire qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ait des meilleures cartes dans les mains la prochaine fois. Donc à partir de ce moment-là, et c'est un peu le mojo de toute façon à chaque fois qu'il faut avoir aussi, en tout cas moi je considère, c'est de toujours essayer d'améliorer. Pas rester sur ses acquis, même si on est satisfait de l'événement. Ok, il y a forcément des choses qu'on peut faire mieux. Et même si on a une base super solide, ça laisse la place aussi à des trucs un peu plus marrants, ou d'être un peu moins stressé sur place aussi, d'avoir mieux préparé. Donc toujours cette optique d'améliorer. Sachant que Leicester n'a jamais été refaite, je crois, si je dis pas de bêtises. Il n'y a jamais eu de. A été réutilisé une fois pour les Nexus Games. Le même studio. Ah oui, c'est vrai, bien vu. C'est vrai, effectivement. Ouais. Donc non, c'était. Sinon, effectivement, on n'avait pas refait DreamHack Tour non plus. On en reparlera, mais voilà, c'est
C'était l'événement d'après, donc DreamHack Tour. C'était ISL donc qui organisait le Leicester. Donc le deuxième Europe Summer Regional se passe à Tours, à la DreamHack Tour, donc en France. Moi je suis content, Cocorico, tu vois, super. Je vais pouvoir interagir sur place en français, il y aura beaucoup plus de français, ce sera cool. Bon, ok. Et puis c'est DreamHack qui organise ça. Donc qui ramène l'équipe de production de DreamHack. C'est la première fois que je travaille avec eux, du coup aussi. Et pas dans le même. ISL, tu vois, il y a eu des ratés, mais ils étaient vraiment volontaires, orientés client. C'est-à-dire, ouais, c'est bizarre qu'ils donnent les ordres, pas de soucis, ce qu'ils veulent, on s'exécute. D'ailleurs, pardon, je suis passé du. J'ai oublié de mentionner l'observateur de Leicester qui pareil, lui, il avait décidé de faire son truc et on lui donnait des consignes, genre tu dézoomes ou machin, tu vois, dans les teamfights, on va voir un peu plus le teamfight en ensemble. Et le mec, non, il voulait avoir sa visibilité, son truc à lui, son certain degré de zoom, dézoom. Et je me souviens, il avait fait un post Reddit après. On était revenu, on avait vu qu'il avait fait un post Reddit en disant oui, c'est parce que je voulais bizarre ma contraint avec certains angles de caméra. Vraiment, ils ont pas compris le spectacle. Ce qui est important dans Heroes of the Storm. J'étais mais t'es qui toi? Donc quoi, autant vous dire que ce monsieur n'a pas été rembauché derrière, mais voilà, j'avais trouvé la démarche. Surtout que sur place, il nous avait rien dit, tu vois. Autant il nous aurait dit sur place, il nous aurait fait ses retours, tu vois. Tu peux l'entendre, tu peux dire, ok, c'est quoi tes points, pourquoi t'étais pas content avec cet angle de caméra quand on te dit de faire ci ou ça. Mais non, il avait rien dit, il avait fait son post Reddit et j'étais là, je disais, mais c'est quoi ces pratiques là? Et mon collègue avait dit on ne mord pas la main qui nous nourrit. Et après on l'avait plus revu, j'ai dit ah effectivement, donc là t'es plus nourri, t'es chez toi. Donc on va repasser sur Tours. J'arrive sur Tours je sais pas, dans les premières heures, je suis pris d'assaut par Bakery. Donc Bakery, voilà, capitaine, coach, enfin j'en sais rien, il avait tous les titres de Dignitas, voilà, il se présentait. Ça me rappelle les inconnus, tu sais, il n'y a, y a pas de leader, il n'y a pas de machin. Non, c'est super sympa, mais tu vois, très. Voilà, il avait la mission en lui, quoi. Il prenait son rôle très au sérieux, donc il débarque. Fabien, c'est terrible, le jeu est injouable, voilà, il y a un bug avec tel talent sur Artanis. La double frappe d'Artanis de mémoire faisait triple frappe à l'époque. Tu tapais 3 fois au lieu de 2. Toi, et donc dans ces moments-là, quand on est sur place, il faut faire ce qu'on appelle un ruling. Donc c'est décider, prendre une décision sur est-ce qu'on banne un est-ce qu'on perso, bannit le champion, bannit le perso. Si c'est une map, si ça se passe sur une map, est-ce qu'on bannit une map ou pas? Donc C'était il faut déjà de la prendre, merde Artanis à l'époque d'ailleurs. mais fallait prendre une décision et sachant que à chaque fois qu'on prend une décision en termes compétitifs, ça crée un précédent. C'est-à-dire que le Heroes Global Championship étant un programme global, la décision que je vais prendre en Europe à ce moment-là, si le patch n'évolue pas entre-temps et qu'il y a par exemple un qualifier ou un autre majeur qui est joué en Corée la semaine d'après, Ils allaient prendre le même le règlement. même ruling doit être appliqué pour Mm. la compétitivité, l'intégrité de la compétition, pardon, parce que c'est competitive integrity en anglais. Il faut que le ruling soit le même. Donc du coup, quand on est à 1 heure du live et qu'on doit prendre une décision, il faut se dire ok, qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, est-ce que tout pète? Est-ce que Reddit devient fou dans la seconde, Twitter, et on traite tous d'incompétents parce que j'ai pris la mauvaise décision? Donc on s'assoit avec les joueurs rapidement qui nous ont fait remonter ça. Ensuite on se concerte avec DreamHack et on décide de mémoire de ban ce talent. Donc triple, je sais plus si c'est un 4 ou le 4 ou le 7. Oh bah en plus ça change à l'époque, ouais, donc ça changeait, mais voilà, donc on avait décidé, bon bah, vous jouez ce talent. c'est un 13 aujourd'hui. Auto-lose, voilà, vous faites la game direct, il n'y a pas de problème. Et Artanis n'a pas été draft.
Voilà, ça en plus, voilà. Non, je sais pas, mais à l'époque, je m'en souviens pas d'Artanis. J'étais là, Bekri, mais c'est un pic contesté dans la méta. Il me dit, ah, mais nous, non, mais on sait pas les adversaires, ce qu'ils ont préparé. Ça, attends, mais ces mecs, tu fais des hypothèses de fou là. Non, mais si la météorite elle tombe sur la venue à ce moment-là, voilà, ça va peut-être faire une coupure d'électricité. Enfin, t'as l'impression, il va chercher des trucs. Il a vu ça dans le mar de café le matin et il te dit, ouais, non, voilà, le triple frappe, ça va changer tout le tournoi. On bannit le truc. C'était un peu le cadet de nos soucis. Je me retrouve, on est dans une salle de production, c'est à Tours. C'est super spécial le palais des congrès. Je crois que c'est un palais des congrès. C'est sur plusieurs étages. C'est des salles, salles de spectacle avec des gradins descendants. La production était au -1. On accédait par un ascenseur. Je me suis retrouvé mon poste de travail, j'étais sous une conduite d'air, d'évacuation d'air. J'étais derrière les casteurs, derrière le desk, le caster desk qu'on voit là où il y a le Lost qui discute avec les analystes. Nous, on était derrière. Donc on pouvait pas trop passer parce que limite on allait rentrer dans le champ caméra et on était donc sous un tuyau comme ça dans le noir à faire notre truc. Enfin, c'était déjà rien que toi tu te dis bon ok je suis pas très considéré par l'équipe de production parce que s'ils avaient trouvé un placard où ils auraient pu mettre mon poste de travail ils m'auraient mis là-dedans. Après pour leur défense il y avait pas beaucoup de place. C'est pour ça d'ailleurs que l'événement a été changé. Il y avait pas beaucoup de place effectivement mais c'était vrai que c'était un peu et puis on a eu des arguments sur de mémoire, je sais plus, des ordres de match où il y a eu des choses où on était en désaccord avec la production. Sur les rotations de talents, ouais, c'était ça, sur les talents et sur qui est talent pour la finale. Alors et talent, les rotations quand on dit talent, c'est les casters, hein, les commentateurs. Ouais, les casters, pardon. T'inquiète, pas de soucis. Qui fait quoi et on était en désaccord avec eux. Et ils ont décidé de choisir leur option quoi. Et du coup j'étais là, c'était un plus gros événement donc un plus gros événement. C'était en France, c'était pas très loin de Versailles donc j'avais un Marc Olberts qui était venu avec moi. Je me souviens. Qui avait fait les yeux mais très grand ouvert quand il avait dit on aimerait vraiment bien que ça soit tel talent et le mec de DreamHack il le regarde il fait non. Là j'étais là, ça va chauffer pour vous là, il va se passer des trucs. Donc du coup ça a été, les semaines qui ont suivi ont été un peu chaudes entre les relations, mais après c'est comme toute relation de partenariat quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des désaccords. Et après c'est aux deux parties d'apprendre à travailler ensemble et de se dire, c'est de comprendre pourquoi eux ils ont voulu plus que ça. Sachant qu'à l'époque, on les payait eux pour la production et c'est eux qui payaient par exemple les talents, les commentateurs, les casters. Donc en fait, tu peux comprendre. Alors je me souviens plus à l'époque, mais ça se trouve si tu payes un talent 3 fois plus cher qu'un autre, tu le mets plus. C'est logique. T'as plus envie de le mettre qu'il ait plus de temps de caméra, quoi, parce que sinon effectivement c'est pas un très bon investissement. Donc voilà, à l'époque moi j'étais un peu tout nouveau, on poussait pour notre truc parce que c'est ce qu'on considère être le mieux pour le show. Mais après, il y a d'autres considérations, notamment financières, qui peuvent rentrer en jeu. Et effectivement, une fois qu'on a dit le cachet est peut-être la raison pour laquelle ils ont choisi ça, ça a du sens. Et tu dis, oui, c'est pas idiot de leur part d'avoir poussé pour ça. Voilà, mais bon, et puis de mémoire, il y avait une coupure internet pendant cet événement. Ça avait été super long. On avait essayé de faire un show match. Mais show match, on n'avait pas les comptes faits pour les joueurs. On avait voulu faire jouer Dreadnought sur scène et Grubby. Faire un show match entre les deux talents, mais ça avait été super long et les gens étaient dans la salle, ils en pouvaient plus, ils voulaient voir des matchs et c'était pas possible. Il y a un autre point aussi qui est extrêmement important, je pense, à retenir, c'est que c'est mon deuxième pire souvenir sportif d'Heroes of the Storm, parce que en fait la DreamHack Tour ça a été le seul événement du circuit mondial, donc Heroes Global Championship en France. De toute Heroes of the Storm, c'était le seul français. Et effectivement, je crois qu'il y avait une coupure orange, c'est ça, tu as raison. Et en fait, on se connaît en France, on n'est pas très bon en anglais, on n'est pas très bon en anglais. Donc le public était français et avait des commentateurs anglais pour un tournoi international. Ce qui était d'écouter, mais impossible à faire. Quand vous comprenez qu'on n'a même pas pu choisir qui étaient les talents pour le stream anglais en caméra, quand moi je les ai approchés DreamHack en disant ça serait cool quand même qu'on ait des casters français dans la salle, ils m'ont regardé, ils ont fait non.
J'ai dit bon bah très bien. Merci de m'avoir écouté les gars, hein, super constructif la discussion. À plus. Et Donc voilà, donc c'était pas une volonté de la part de Blizzard de ne pas faire ça. C'est on toujours, enfin c'est un peu ce que nous on voulait. C'est toujours on pense au show, aux joueurs, aux spectateurs. On essaye d'apporter le meilleur show possible avec les moyens qu'on a. Et c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Ça aurait été 100 fois mieux d'avoir les commentateurs français pour un public à 99,9% français. Il y avait quelques employés bizarres qui étaient là, qui n'étaient pas français, donc ils auraient peut-être pas forcément compris, mais enfin, voilà, sinon le reste de l'audience était française, donc forcément ça leur aurait plus plu d'avoir des commentaires en français. sachant que tu avais StarCraft en même temps, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer tes patrons parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous on venait de. En fait, on était HETSFR à l'époque. On n'avait pas pu commenter, enfin on n'avait pas les droits parce que c'était DreamHack qui avait les droits, donc on ne pouvait pas commenter la DreamHack Tour. Et du coup c'était Millennium qui avait les droits français. Et Millennium n'avait pas de commentateurs, n'avait plus de commentateurs parce que Yogo, etc. avait arrêté sur la TV. Donc ils nous avaient... En fait, on s'était un peu mordu, je dirais. Enfin, on se cherchait un petit peu parce que eux ils cherchaient des commentateurs, nous on cherchait les droits. Et ça a été très compliqué, mais finalement, parce qu'on n'avait pas les bonnes personnes, on va dire, en relation. Et finalement, eh bien, on avait pu avoir les droits, et c'est comme ça qu'on avait rejoint Millennium d'ailleurs. Ça avait commencé avec la DreamHack Austin, puisque pendant ce temps, il y avait la DreamHack anglaise. Donc justement pour le Summer, pour le qualifier anglais. Et nous, du coup, DreamHack Tour, ce qui est encore plus triste pour moi, c'est que j'étais toujours en collaboration, du coup, j'étais toujours animateur avec la Lyon eSport, et c'était la Lyon eSport qui était en associatif aussi avec DreamHack Tour. Et du coup, c'était un événement League of Legends. En fait, en gros, Heroes était là le vendredi, jeudi, vendredi, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça avait commencé le jeudi, ce qui était très bizarre aussi parce que ensuite, le samedi dimanche, il y avait toujours StarCraft à côté aussi, et il y avait League of Legends. Ouais, et il y avait du Counter Strike, c'est ça. Et du coup, en fait, moi, j'avais dû aller commenter. J'habitais déjà Toulouse à l'époque, j'avais dû monter sur Paris pour commenter la DreamHack Tour qui se passe à Tours. Petit rappel, je suis de Tours. Et du coup, j'avais dû commenter à Paris le jeudi, vendredi. Enfin, et le vendredi, du coup, le samedi, pardon, prendre le train de Paris à Tours pour pouvoir animer la scène où il y avait League of Legends, etc. Et c'était fini, le tournoi Heroes était fini à ce moment-là. Et sur la scène principale où on commentait, sur la gauche, donc il y avait Fabien apparemment dans les locaux, dans le derrière, sous le conduit apparemment, mais devant... Je t'appelle, au secours, laissez-moi sortir. Mais en fait, tout le monde était reparti, hein, tout le broadcast, etc. était parti, mais on avait encore le desk, on avait encore le bureau de commentateurs Heroes. Et pour la petite anecdote, ma photo Facebook de profil et de ma page, c'est tout simplement ce desk-là à DreamHack Tour. Donc t'as un peu les boules quand tu viens et que t'as le truc à côté. Tout à fait. Pour un public français qui ne comprend pas du coup le moindre mot de ce que racontent les casters, et déjà que c'est un jeu qui avait manqué un peu de... Enfin moi c'est un très mauvais souvenir, un très mauvais souvenir. En plus je m'étais éclaté à DreamHack Tour avec le public, il avait été incroyable pour League of Legends et autres, donc ça avait été assez triste, mais bon voilà, c'était pour la petite anecdote. Non, je sais bien, c'est donc pas la folie en termes d'événements aussi, avec les problèmes techniques qu'il y a eu, et toujours cette lenteur pour le draft, tout ça. Mais voilà, on continue d'avancer, donc bon, ça faisait... Et le tournoi était incroyable d'ailleurs, pardon, juste, le tournoi avait été incroyable. C'était My Insanity qui avait gagné, donc l'équipe d'Azuops qui s'était qualifiée, une finale de dingue qui s'était finie je crois sur Jardin de Terreur ou un truc comme ça contre Fnatic. Ça avait été, je crois que c'était Fnatic, je sais plus si c'était Dignitas ou Fnatic. En tout cas, My Insanity qui avait réussi à se qualifier. Effectivement, et c'était aussi, c'était ensuite au Summer Championship, donc c'est un bon pont pour le tournoi suivant. Bon après c'était mai, c'était mon 3e mois chez Blizzard. Je crois que c'était vers la fin de ma période d'essai, donc j'étais toujours en période d'essai, voilà, donc déjà avec 2 événements sous la ceinture, et bon t'es toujours en période d'essai, du jour au lendemain on peut te dire merci, bonsoir, bon week-end, c'est gentil, tu rentres chez toi. Coup du stagiaire. Arrive ce DreamHack Summer, donc là le premier événement mondial où il y a des équipes de toutes les régions qui débarquent. Et voilà, ça se passe en Suède, donc c'est sous le giron européen.
Mais c'est juin. Et c'est un événement un peu particulier parce que c'est il y a deux, donc c'est un peu la particularité de la chose, c'est que DreamHack fait comme ça, c'est que c'est à deux endroits différents. Il y a la première partie des poules qui se joue à Stockholm, là où il y a le studio de DreamHack à Stockholm, et ensuite les finales, les playoffs se jouent à Jönköping. Donc pendant la DreamHack Summer, donc qui est la plus grosse LAN du monde pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une LAN BYOC, donc Bring Your Own Computer, où les gens débarquent avec leur ordinateur à eux. Ils ont chacun un espace réservé. C'est une planche avec des tréteaux. Ils sont là pour geeker tout le week-end, donc il y a plein d'animations qui sont faites et c'est un truc où il y a même des halls maintenant d'exposition avec des partenaires, des développeurs et autres qui viennent montrer leurs jeux, des fabricants de matériel, du hoodie, du merchandising en voiture, voilà. Donc c'est un très très gros rendez-vous de la scène gaming. Comme toutes les grosses venues, tous les gros lieux qu'il faut louer, c'est extrêmement cher, donc ils ne louent que 2 jours. C'est pour ça que les playoffs sont joués sur 2 jours, et c'est le même principe que la BlizzCon, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est pour ça donc du coup qu'on fait les phases de poule dans leur petit studio à Stockholm. Donc super événement, beaucoup de pression parce que si le budget est beaucoup plus élevé, rien que pour la production, c'est au lieu d'être sur 2 jours, 3 jours. Il y a 6 jours, 6 ou 7 jours de ce qu'on appelle broadcast, donc 6 jours, 7 jours de diffusion. Pour les gens chez eux, il faut bien sûr se dire que tous ces gens-là sont payés. Donc tous les caméras opérateurs, tous les gens de la production, les gens du son, de l'image, tous ceux qui s'occupent de la logistique, les chefs de projet, tout ça, tout le monde est payé côté DreamHack. Donc au lieu de les payer 3 jours, on les paye pour 7 jours. Donc voilà, c'est plus cher. Faut pas oublier aussi que dans beaucoup de pays, il y a des lois sur la durée du travail, sur les heures supplémentaires, tout ça. Et que bien souvent, l'e-sport adore faire des broadcasts très longs. Donc pour le spectacle, c'est super quand une journée sur des BO5, t'as que des 5 games et que ça dure super longtemps. Tout le monde, c'est super serré, c'est trop cool. Par contre, du côté finance, c'est bizarre, tu transpires parce que tu dis, mon Dieu, les nombres d'heures supplémentaires qu'on va payer, c'est un carnage. On va se saigner. Donc c'est super, voilà. Et puis il y a un moment où tu vois, donc, tout le monde est un peu passionné dans ce milieu-là. Tu vois, il y a des gens tout le monde est prêt à mettre un petit peu plus, mais il y a un moment où tu peux pas demander à des gens d'être 15 heures sur place par jour à tenir une caméra pendant 7 jours de suite. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas raisonnable. Même si le mec il aime son métier, il y a un moment, tout travail mérite salaire et il faut rectifier un peu les choses. Donc c'est un peu tout l'exercice de jonglerie qu'on doit faire quand on fait des formats et qu'on prépare les tournois, c'est de se dire voilà, pour le spectacle ça serait super cool qu'on fasse que du full BO7. Par contre, financièrement, c'est pas possible. On a beau s'appeler bizarre, chaque événement a un budget défini. On a un petit coussin qui est prévu dans le budget de côté pour tous les frais inattendus, tous les faux frais, toutes les choses qui peuvent déraper auxquelles on s'attendait pas. Justement, ça permet de combler. Mais de manière générale, c'est quand même assez pas millimétré, mais c'est assez précis les budgets et il faut qu'on rentre là-dedans. Donc ça c'est à prendre en compte. Donc ce gros tournoi, gros budget. On arrive et puis c'est l'occasion de rencontrer mes homologues d'Amérique du Sud, mes homologues coréens. Et aussi ça coïncide aussi avec la date de début de Sam Braithwaite, donc qui était le product manager, le chef de produit e-sport, donc au niveau global aux US. Qui venait de Heroes of New Earth, lui, et c'était son premier événement. Donc c'était la première rencontre. J'avais eu 2-3 fois au téléphone avant sur la réunion préparatoire, mais c'était vraiment la première fois qu'on avait ce qu'on appelle du FaceTime, donc c'est se voir en face à face, en plein milieu de l'événement. Donc voilà, gros enjeu, on se retrouve dans les salles de production. C'est là aussi où je passe beaucoup de temps avec Matt McNeil, qui était à l'époque e-sport coordinateur e-sport aux US. Quelqu'un qui a porté le programme pendant très longtemps, qui a porté une grosse partie du programme sur ses épaules, en tout cas de 2015-2016. Un bosseur né, vraiment un tueur quoi, et pareil dispo à des heures indécentes.
voilà, passion jusqu'au bout quoi. Voilà, lui un peu moins porté sur le broadcast. Moi, j'ai eu énormément de chance donc du coup de bénéficier de l'influence de Mark Colberts, qui lui était spécialiste broadcast et qui ensuite a rejoint l'équipe broadcast aux US. Un peu plus tard dans sa carrière chez Blizzard, donc c'est vraiment spécialisé là-dedans, donc avec l'œil sur ok, qu'est-ce qui boit la caméra, comment est-ce qu'on construit un bel événement qui soit vraiment lisse en termes de transition, voilà, qui soit agréable à regarder, qui ait du rythme. Donc vraiment cette approche-là, et vraiment Matt lui qui est beaucoup plus approche pas brutasse, mais vraiment le truc, ok, moi je suis prêt à dérouler, je peux faire 50 000 trucs en même temps, mettre à jour le site, préparer les thumbnails pour YouTube, couper les VOD en même temps, envoyer des stats, machin, enfin il était capable de faire beaucoup de choses. Donc c'était un peu, on passait beaucoup de temps ensemble en salle de production. Et dans l'ensemble, le tournoi se passe plutôt pas mal. Alors de mémoire, il y avait un bug abatture. C'était. Tiens, c'est marrant ça. C'était. Attends, j'ai plus le nom de la map en tête avec les punishers, zut. C'est. Tout simplement Sanctuaires Inferno. Sanctuaires Inferno, ouais, parce que j'avais le nom anglais. Infernal Shrine. Infernal Shrine, ouais. Et du coup, si tu mettais le chapeau d'abatture sur une des tours, le punisher prenait automatiquement l'aggro. Et son jump se faisait automatiquement sur la tour. C'est vieux, purée. Oh, je m'en rappelle, ouais, d'accord. Et donc il nous montre ça. Je sais plus si c'est une équipe européenne qui nous montre ça en nous disant, on a vu ça en scrim contre les Coréens et ils disent rien. Et donc du coup je vais voir mon collègue coréen, je lui dis va voir avec les équipes coréennes et tout. Et en fait les Coréens, je leur en veux pas, hein, ils sont là pour gagner, mais tu sais un peu fourbe, ils voulaient rien dire. Ils voulaient peut-être, toi limite le sortir pendant le tournoi et puis bah pas vu pas pris quoi. Si tu le remarques pas, on a préparé de notre strat, ça nous dérange pas de laisser des infernos parce que à chaque fois qu'il y aura besoin de faire un pool, on fera un pool avec un chapeau d'abatture, il va s'exploser sur la tour et on sera tranquille. Juste le pool, c'est ramener le dominateur pour qu'il saute. Oui, pardon. Non mais t'inquiète, je préfère le rappeler. Donc on se retrouve là. Ça tombe bien parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait les gens de toutes les régions, donc c'est facile de faire un ruling à ce moment-là. Bah, on est tous dans le même hôtel, donc on se fait une petite réunion, on dit bon, ok, qu'est-ce qu'on fait sur ce truc-là? Tu vérifies toujours avec l'équipe de dev s'ils peuvent pas faire un hotfix, tu vois. L'équipe de dev, donc ils font toujours après t'as le contrôle qualité qui essaye de reproduire le bug, le degré de reproductibilité, est-ce que c'est à toutes les fois que ça le fait ou des choses comme ça pour essayer vraiment de comprendre d'où ça vient et est-ce que c'est modifiable en temps et en heure. Résultat, ils nous disent c'est mort, ça sera prochain patch, mais là c'est pas possible dans la nuit. Donc on fait ok, bah, on dit on autorise la batture, on autorise la map. Par contre, la première équipe qui attire le Punisher avec ça, c'est Auto-Lose. Donc bon, les Coréens, mine fermée, tu vois, pas très contents, mais ils disent, tu sens qu'ils disent ouais bon, c'est chiant, mais faire. Voilà, se dire, on se serait pris l'autre chose dans l'autre sens, on n'aurait pas été contents. Donc ils sont contents. Et je m'en souviens pas tant d'abatture que ça d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y en a eu en finale. Après, mais c'est 95% des rulings qu'on fait. On veut pas non plus en parler, tu vois, parce que ça, c'est pas. Tu vas me dire, c'est pas, ça casse pas le jeu. Si on prend l'exemple de League of Legends, il y a eu des moments où il y a eu des bugs stacking de Black Cleaver, où il y avait des trucs complètement fous. Je me rappelle de ça. Ils ont dû disable carrément l'objet en jeu parce que c'était trop cassé et ça nuit à l'intégrité du ladder et c'est des choses, tu vois, qui sont horribles. Mais nous, tous les rulings qu'on faisait, on essaie de les garder pas secret, mais on n'en parlait pas. Pour éviter les abus des joueurs sur le ladder classique, parce qu'on veut pas que ça casse le ranked play classique. Et aussi que les bugs deviennent pas le sujet de conversation et de discussion, que ça soit des médias, que ça soit des joueurs ou des commentateurs, qu'on se focus qu'on se concentre sur la compétition, c'est ça le plus important. Dire avec l'argent qui est à la clé, c'est vraiment ça doit être le focal de la lumière ce week-end-là, et les petits bugs qui est à côté, à gauche, à droite, à la limite, tu vois, ça devrait même pas être mentionné. Puis Abatture, c'est Partanis. Pour le coup, lui, il est, il est plutôt, plutôt concerné.
c'était un peu méta en plus à ce moment-là de mémoire, et donc du coup c'était vraiment problématique parce que c'est aussi un peu vu que c'est un événement global, il y a aussi, il faut prendre en compte toutes les méta quoi. Et c'est vrai que même si tu vois, tu pourrais te dire, bah, t'as ton point de vue européen où tu dis, bah peut-être dans la méta européenne à ce moment-là, c'était pas vraiment prédominant. Tu sais pas Il est ce qu'il y a sorti eu en comme finale. prep, ou tu sais pas ce qu'il y a du côté dans les autres régions, même si c'est une région mineure. Même tu vois, une région mineure aurait utilisé ça et aurait gagné contre une région majeure. Reddit serait devenu fou, tu vois, les gens auraient été là, mais c'est une Bien sûr, c'est honte, une honte. voilà, ils auraient jamais dû gagner, ils éliminent une équipe coréenne, mon dieu, bizarre, fix the game please, 6,5 sur 10, enfin voilà, on connaît, on aurait tout entendu. Donc on fait ce ruling ça, et ce ruling comme ça, et je me dis bon, voilà, bon ça va le faire, on avance. Ce qui est marrant, c'est que c'est aussi un événement à gros enjeux, parce que Mike Morhaime est sur place. Mike Morhaime est venu avec sa femme. D'ailleurs, on le voit dans certains plans caméra, si vous regardez le stream, quand il y a des zooms sur le public, et on voit Mike Morhaime avec sa femme dans le public. Donc, euh, ça a été un petit peu une bénédiction aussi d'avoir Mike Morhaime. Parce que tout d'un coup, tu as le soutien de tout le monde dans l'interne. Tout le monde est là, tous les départements. Je peux t'aider? Toutes les T'as portes besoin d'un s'ouvrent. truc, c'est bon niveau budget? Je te mets une rallonge, moi, y a pas de problème. Tu veux une salle VIP? C'est moi qui rince, y a pas de problème. On mettra les petits fours, t'inquiète pas. Donc c'est vraiment, alors c'est pas pour dire que le reste du temps ils nous soutenaient pas, mais c'est juste que ça accélère beaucoup de choses d'avoir le PDG et donc sa femme Amy Morhaime qui était la directrice e-sport globale aussi. Donc c'était aussi quelqu'un d'important J'avais dans oublié la ça. boîte. Donc les deux étaient là et donc c'est là qu'on rencontre Mike Morhaime. Donc c'est pareil côté DreamHack et qui était l'équipe production, ils étaient au garde à vous. Sachant que c'est leur C'est- événement, ça. voilà. C'est la DreamHack des DreamHack, celle-là, hein, la DreamHack Summer. Hein. Donc ils sont, enfin ça reste des gamers aussi. Il Puis y en c'est a les Suédois en plus. 95% c'est des Suédois, mais 95% c'est des fans de Blizzard. Donc quand tu leur dis t'as Mike Morhaime qui va passer dans ta salle de prod, et quand t'es gamin, enfin t'es pas gamin, mais t'as des yeux d'enfant quoi. T'es là, mais c'est trop cool. Enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui m'a fait passer des milliers d'heures sur ces jeux. Voilà, t'es trop content. Donc tout le monde regarde à vous. Doubler le staff de ménage, toutes les d'habitude tout le monde laisse de la bouffe ou machin, là c'était tout nickel et tout, tu pouvais manger par terre, hein. C'était vraiment super. Et puis donc ils auraient prévu tout un grand tour pour Mike Morhaime, ils font faire tout le tour de l'événement, tout ça. Et à un moment Mike passe dans la salle de prod, et ça m'avait marqué, il passe dans la salle de prod, donc il nous fait bonjour de loin, on fait bonjour, tu vois, on m'avait présenté à lui un peu avant, et puis il arrive dans la salle de prod et puis on lui fait faire le tour. Alors ça c'est le poste de ci, ça le poste de ça, voilà, ça c'est les observateurs. Et là tu vois Mike Morhaime qui se penche et qui regarde par-dessus l'observateur. Et en fait c'est tellement un gamer qu'il écoutait à peine ce que disaient les autres, il était en train de regarder la partie par-dessus l'épaule de l'observateur. Parce que tu sais, il était venu, lui il est fan d'e-sport donc il est là pour la compétition. Donc c'était vraiment, tu vois, j'étais ouais, vraiment le gars, c'est pas pour de faux quoi. Il aime ces jeux, il aime l'e-sport, et c'est 100% vrai. Donc il fait son tour et Pas qu'est-ce qu'il cool a pour fait le mec derrière? qui parle dans le vide. Hein, non. Ouais bah lui, c'est bon, il s'est dit j'ai une demi-oreille de Mike Morhaime, je suis content. Je veux dire, j'ai eu 5 minutes de ton cerveau, c'est bon, ma vie est complète, je peux mourir tranquille. Et dès qu'il a fini son tour, Mike Morhaime, il est parti se poser dans les gradins et il est resté jusqu'à la fin du broadcast. Il a regardé, il n'est pas parti à l'hôtel ou machin, il est resté. Il y avait une salle en haut où il y avait des écrans où il pouvait être tranquille et tout. Il s'est mis dans les gradins pour profiter de l'ambiance et machin. Et donc il y a des gens qui sont venus le voir, ils se sont dit attends c'est vraiment lui. Je me souviens même Kendrick. C'est un cosplay. Kendrick il a une photo, Kendrick Switch il a une photo de lui. On l'a pris en photo pendant qu'il serrait la main à Mike Morhaime parce que tu sais il m'avait dit mais c'est vraiment lui, je fais ouais, c'est lui. Donc il est allé le voir et tout, super merci pour tout ce que vous faites, c'est dingue. Donc un mec normal quoi, c'est juste fan des jeux. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi c'était tournoi spécial et le vrai fait marquant que vous ne verrez pas en VOD par contre, c'est coupure internet mais sur la scène pendant la game 3 de My Infinity contre MVP Black. Oh, Et les elle est VOD sur sont pas YouTube. disponibles. Moi la mienne est sur Toi, tu YouTube. l'as peut-être. Ah, toi, t'as là, mais en version anglaise, elles y sont pas, je peux vous le dire. Et donc, en fait, problème internet.
Et truc trop marrant, c'est un des casteurs, je tairai le nom, un des casteurs du cast principal qui a branché une bouilloire, je crois, sur une multiprise et qui a fait sauter toute une ligne électrique et qui a coupé internet sur la scène. Donc on met en pause, on part en écran de pause, le broadcast revient bientôt, on balance des pubs et tout machin, enfin tout le tintouin habituel. Et là, c'est là où c'est extrêmement marrant parce que c'est la coïncidence quoi. C'est l'événement où il y a Mike Morheim. Là, il y avait le PDG de DreamHack qui était sous la scène, c'est limite en train de ramper pour aller tirer des câbles et tout. Il était en mode mais vénère le mec. Il était s'il faut que je me coupe les bras et les jambes pour qu'il y ait de nouveau internet, je m'en fous, je le fais. Donc il était là en mode mais warrior de fou. Donc, mais PDG cool, tu vois, il était pas en mode chemise et compagnie, il était t-shirt DreamHack et machin, mais il était en mode warrior, je tire les câbles moi-même s'il le faut, on se sert de mon corps comme conducteur, c'est pas un problème, on le fait. Donc c'était vraiment ce que j'avais vu, et donc ils avaient réglé ça super rapidement. Enfin, super rapidement. Oui. Tout est relatif, une vingtaine de minutes. Alors ça va pour une. Par rapport à la DreamHack Tour, ça allait. Ouais, non, c'était carrément mieux. Mais voilà, il se disait, ah non, putain, il y a Mike Morheim, il est là, il est dans les gradins, qu'est-ce que c'est Et alors que Mike nous a jamais envoyé un mail ou un machin pour nous embêter, tu vois, lui c'est bon, bah ils sont en train de bosser dessus, je leur fais confiance. Je les embête pas, pas ouais, de problème. ils font leur. Pas vraiment pour un coup, pas embêtant pour un coup. Et on règle ça, on relance les trucs, la partie était en pause. Et on dit ok, on relance le broadcast, on y va, on relance. Et là, impossibilité de relancer la partie. Ah. Et tout le monde se regarde, fait, qu'est-ce que fuck. Et on discute et tout, c'est quelqu'un n'a pas pu rejoindre et tout, donc on essaye avec les joueurs, ils essayent un peu de faire le truc par élimination quoi. Est-ce que ça peut être ci, est-ce que ça peut être ça les gens qui étaient sur place, tu vois, de côté bizarre US, on essaye 2-3 trucs, on commence à appeler les devs, c'était un peu plus tard dans l'après-midi, vers début de soirée, donc les États-Unis étaient debout, tu vois, parce qu'il y a 9 heures d'écart, quand c'est 18 heures chez nous, c'est 9 heures du matin chez eux, donc tu peux appeler les devs, puis bon, il y a quand même Mike Morheim sur place, donc tu appelles les devs, tu leur dis bon, il y a Mike, si on n'a pas de tournoi, voilà, je veux pas te foutre la presse, mais ça serait bien que tu nous dises pourquoi on peut pas rejoindre la partie. Ils ont jamais été aussi rapides. Non, mais en fait, truc tout con, il y avait un timer de 30 minutes, et quand sur le serveur online, au bout de 30 minutes, tu peux plus rejoindre la partie. Et ça a été un élément déclencheur dans le sens où l'équipe de dev Heroes of the Storm, ouais. donc Team One, a dit à partir de ce jour-là, il n'y aura plus de compétitions offline qui seront jouées sur les serveurs online. À chaque fois, il y aura un serveur offline qui sera mis à disposition, qu'on amènera, qu'on acheminera sur place. Les serveurs tournois. Les gens joueront en serveur local. C'est fini, on veut plus jamais voir ça. Et c'était même pas Mike qui a demandé ça ou machin, c'est juste les standards de qualité de l'équipe de Heroes qui a dit plus jamais ça. Ouais, c'est bien. Donc à partir de ce jour-là, on avait des serveurs offline. La petite histoire non publique sur ce truc-là, c'est que sur la Game 3, MVP Black, je sais plus si c'est Game 3 ou Game 4, mais ils avaient énormément d'avantages. Ils avaient un avantage, je sais plus, c'était écrasant. Et donc, ils arrivent pas à rejoindre, on les prend en backstage et on leur dit bah voilà, on va regame. Même draft, on refait la partie. Et là, MVP Black, ils regardent, ils font non. Bon, on considère qu'on a gagné la game, vous nous donnez la def win, c'est bon, terminado. Et donc là, on était avec, il y avait Sam du coup, qui était le chef de produit, qui était lui responsable global quoi de la franchise. Pareil, c'est sa deuxième semaine, tu vois. Il arrive et il se retrouve avec une équipe qui dit non, on remonte pas sur scène, on rejoue pas. On se retrouve donc, en plus c'est l'équipe coréenne, donc on avait un traducteur qui faisait la traduction. Et ce traducteur-là, il avait pris le parti de MVP Black. Donc il traduisait, mais aussi il essayait d'orienter MVP Black à prendre la décision. Non, mais rejouez pas, vous avez raison, vous avez gagné et tout. Et nous on était là. Il traduisait et il disait, je pense qu'ils ont raison et tout. Enfin, ils disaient en anglais, tu vois. Et on était là, mais c'est pas ton boulot. Tu traduis juste, tu traduis ce qu'on dit, tu traduis ce qu'ils disent dans l'autre sens. Ton avis, c'est super, c'est cool. Garde-le bien pour toi. Donc
Sam, là je me dis, ok, c'est le tournoi en Europe, mais c'est pas ta place. Donc tu vois, dans ces cas-là, tu fais un pas en arrière et tu fais bon, vas-y, sors les 2 melons qui te servent de bourse et puis fais un ruling là, comme ça en direct. Et donc Sam il dit, ok, j'autorise, s'ils veulent ne pas remonter sur scène, ok, par contre ils forfaitent automatiquement le prize pool. Peu importe la place qu'ils auront, s'ils décident de ne plus remonter sur scène, ils toucheront 0$. Donc on traduit ça, tu vois la tête du coach qui défendait les joueurs, qui fait ok. Il dit un truc en coréen, je dis bon là le mec t'as bluffé Martoni, c'est fini, il n'y a plus de balles dans ton chargeur, terminado. Et il dit ouais donc le mec nous traduit, oui je vais appeler les propriétaires de MVP Black pour voir ce qu'ils en pensent. Donc ça devait être 4h du matin aussi, tu vois, j'en sais rien parce que c'est voilà. Donc il appelle, ça dure 2 minutes, il revient, il fait c'est bon on va rejouer. Super, allez stop. Donc MVP Black est remonté sur scène, ils ont écrasé My Insanity, puis voilà, ça s'est terminé. Voilà. J'étais en salle de production, j'étais putain tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Parce que... Vous allez vouloir rouler dessus et vous nous embêtez pendant 20 minutes. Mais voilà, c'est des trucs que vous voyez pas qui sont backstage. Et pareil, on peut comprendre le sentiment de MVP Black, c'est pas de leur faute s'ils peuvent pas rejoin. Eux, ils voulaient rejoin. La game, elle est pliax, mais genre, c'est sûr que le comeback, il est fantastique s'ils font un comeback My Insanity. Donc, je comprends d'où ils arrivent, mais il y a un moment où on est Blizzard, on est propriétaire du jeu, de la propriété intellectuelle, c'est nous qui organisons le tournoi, enfin, qui sommes entre guillemets pas propriétaires, mais voilà, le tournoi fait partie de notre programme à nous, donc on fait le ruling. Mais c'était un moment chaud, ouais. Et fait de jeu très intéressant. La VOD est également sur YouTube. Parce que Leicester et tout, je crois que j'ai rien. Je crois que j'ai rien mis. Pour le coup, la Summer, il y a la demi-finale. Et la demi-finale, c'est celle qui m'a fait cette coupe de cheveux d'ailleurs. Parce que j'avais parié, si My Insanity, donc si une équipe européenne arrivait dans le top 4, je me rasais les cheveux. Bon, c'était pari facile pour le coup. Je l'avais déjà fait avant, ils n'avaient pas fait. Donc je l'avais fait. Mais surtout, My Insanity. Je comprends aussi qu'ils aient eu la pression les Coréens parce que globalement ils ont dominé le BO complètement, mais première game ils ont failli perdre. Je sais pas si tu te rappelles, c'est le Doom Drop, là, ce qu'on appelle une Doom Drop, c'est Medivac Morales into et il y avait un Artanis d'ailleurs, c'est un des rares Artanis sortis en mondiaux, avec la strat sur Temple Céleste dans Sky Temple, et on va exploser. Et ce match est incroyable et je l'utilise encore en référence si jamais vous voulez contrer ce genre de stratégie. Il faut regarder cette game, vous voyez un petit peu comment les Coréens ont fait. Et du coup la première game elle se joue à 5% sur le corps, quelque chose comme ça. C'était extrêmement chaud. Par contre le reste des games a été globalement très très dominé par MVP Black. Et ça c'était la demi-finale. Et grande finale 100% coréenne en Suède entre MVP Black, Ballistics, non? C'est ça. Non, non, ouais. c'est Tempest. Non, Tempest. Tempest, ah oui, pardon. MVP Black Tempest. Ouais. MVP Black qui... Attends. Ils étaient champions ou pas? Attends, ils avaient été champions sur le Spring Split, je crois. Spring Split. Oui, c'est ça. Ils avaient été champions du monde au Spring Split, donc ils étaient champions en titre. Ils arrivent contre Tempest, qui est l'équipe montante de la scène coréenne, et c'est Tempest qui remporte le championnat du monde sur Tour du Destin, si je ne m'abuse. Et je crois qu'il y a un abatture, parce que je crois que c'est un triple support autour de Greymane. Et je crois qu'il y avait Abba. Il y avait Tassadar, Abatture et Uther, je crois. Donc c'est un truc... pour l'époque, c'était assez étonnant. Et le match, la finale est incroyable. Et d'ailleurs, les DreamHack Summer, chaque année, pour moi, c'était les plus belles finales. Genre, ça a toujours été dingue. Les finales de DreamHack Summer ont toujours été incroyables. Et celle-là est aussi également sur YouTube. Voilà, pour l'effet de jeu. Alors, petite pub, t'as bien raison. Donc l'événement se termine. Premier long événement, tu vois, un peu dur physiquement. Je reviendrai par la suite un peu tout ce qui est la journée type de quelqu'un qui est en charge d'un événement e-sport sur place. En tout cas, dans le cadre de Blizzard, hein, ça peut être différent chez l'autre publisher. Mais voilà, événement un peu drainant physiquement. Et derrière, Sam venait passer quelques jours dans les bureaux européens. Et c'est là notamment qu'il a présenté la nouvelle version du HGC. Donc la version avec la Ligue, c'est là où j'ai vu pour la première fois. Donc mi-2016, la vision qu'il avait. Qui arrivait pour 2017.
avec Matt McNeil, parce que Matt McNeil c'était vraiment un de ses objectifs de carrière. Lui, il avait bossé pour Riot avant. Il voulait faire une ligue. Construire une ligue. C'était un de ces trucs qu'il voulait faire dans sa vie, et donc du coup il a été super content quand le AGC est passé en format ligue. Et il était content aussi que ça fait quand j'en parlais avec lui, ça faisait peut-être pas plusieurs années, mais ça faisait déjà un bout de temps qu'il avait cette idée en tête là. Mais il n'arrivait pas à la promouvoir assez pour qu'elle soit validée en interne. Et c'est grâce à Sam et à son incroyable capacité à vendre. Il vendrait un frigo à un Inuit. Que on a eu le HGC tel qu'il était en 2017-2018. Alors, Donc c'est vraiment la première fois où je vois cette histoire de format ligue, et il y a déjà les prémices qui sont décidées où il me dit par simplicité, les US vont tanker. Alors tanker pour ceux qui jouent à WoW, c'est prendre les dommages. Parce que dans l'anglais classique, tanker ça veut dire faire échouer. Mais dans le langage Blizzard, tanker c'est-à-dire c'est nous qui allons prendre la charge. On va prendre la charge de toute la ligue. Et toi Fabien, tu vas prendre la charge de tous les événements offline. Parce qu'il rentrait la DreamHack Summer et a dit bon bah à part le problème internet, dans l'ensemble le truc il a roulé. Donc ça a du sens que ce soit toi qui gères les événements. Et nous on gère la ligue l'année prochaine. Donc on s'était mis d'accord sur ce dispatch là. Et j'avais eu aussi, il y avait aussi Amy Morheim qui était sur place. Et du coup pareil, tu fais un entretien face à face avec Amy Morheim et qui te dit qu'est-ce que tu aimerais plus de l'équipe de dev, tout ça, parce que moi je peux leur en toucher un mot. Puis tu dis bah oui, parce que tu vas passer par ton mari, puis en fait ça va être beaucoup plus simple quoi, quand ça vient d'en haut ce que tu demandes. Bon bah c'est à ce moment-là où c'est un peu Noël, tu vois, tu fais ta liste de Noël que tu avais prévu, j'avais prévu en amont, et puis là tu déroules. T'es là, cher papa Noël, j'aimerais donc un drafting game, donc tu sors tout quoi. Sachant que toi tu tankes aussi puis, les retours potentiellement des casters aussi. Ah bah des joueurs, des casters. Hein. Des casters, d'internet, t'inquiète pas, tout le monde en interne. En interne, t'as aussi des gens qui, pas de manière malsaine, mais qui, toi, ont des questionnements. Pourquoi ci, pourquoi ça Par exemple, c'est quoi cette nomenclature en 2016, Europe Summer Regional, Europe Spring Regional, machin, enfin c'est des qui noms à était rallonge. pour le Heroes Global Championship. Voilà, c'est les trucs, même quand tu vois rétrospectivement, tu dis mais c'est trop long, ça n'a pas de sens, c'est super compliqué. C'était l'horreur parce que il faut on est en charge de la promotion du programme aussi en interne, donc il y a aussi on travaille avec les éditeurs qui vont faire toutes les communiqués de presse pour les annonces des tournois, tout ça, les résultats. Donc à chaque fois, faut expliquer la nomenclature, comment ça s'appelle, quel est le nom du programme. Faut relire, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. C'est pas dans le sens où l'erreur, il est bête, il a fait une erreur. C'est juste que c'est tellement complexe la nomenclature et qu'ils doivent gérer ça, mais toutes les autres franchises e-sport et puis toute la communication classique des jeux aussi, que le mec peut pas tout connaître, l'éditeur. Donc il faut l'accompagner. Donc c'est des lectures, des relectures qui sont longues et compliquées. Puis en plus, vu que c'était fait en partenariat avec les équipes de production, il y avait aussi Europe Summer Regional at DreamHack Tour. Donc en fait le nom de l'événement il fait une ligne à lui tout seul, et dans un communiqué de presse c'est horrible. Donc en fait il y avait plein de problématiques de ce côté là, et c'est pour ça qu'on a essayé d'assainir un petit peu, on en reviendra dessus après, mais d'assainir un petit peu comment ça s'appelait, d'avoir des noms en commun. Voilà, Eastern Clash, Western Clash, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus court, c'est pas compliqué quoi. Donc voilà, il y a eu tout ce travail là qu'on a fait. Et encore une fois, c'est expérience, somme des erreurs entre guillemets. C'était une erreur d'avoir une nomenclature aussi compliquée. Et on a mis du temps parce qu'il faut attendre. Voilà, on signe pour un programme pour un an. Voilà, c'est sur l'année 2016. Il faut malheureusement attendre la fin de l'année. Et on les entend les retours. On les voyait les retours des gens qui disaient bon voilà, c'est super compliqué. Pourquoi on se qualifie pour le truc d'après avant que le manager d'avant soit passé. Enfin oui, tu lis ça, tu dis bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement là, je peux pas inventer des semaines. Je peux pas rajouter des semaines au milieu des semaines pour que ça soit espacé. Donc on va faire avec jusqu'à la fin de l'année. Puis l'année prochaine, quand on fera le planning, on fera un peu mieux. Il y a un point qui est intéressant que tu as évoqué, et je veux bien avoir des détails là-dessus, c'est le moment justement où tu disais que tes boss essayaient de vendre le format fermé, donc une ligue,
pour Heroes, donc pour les HGC. À l'époque, ça s'appelait déjà HGC, mais je le rappelle, mais cette nomenclature est surtout apparue en 2017, parce qu'avant c'était Heroes Global Championship, mais c'était déjà les HGC du coup. Et au final, donc c'était quoi les réticences en fait pour ne pas passer en format fermé? Enfin, pas fermé, pardon, juste en ligue. Système de ligue au lieu de passer de système de major à système de ligue. Alors, il y a peut-être des connaissant l'équipe Team One, et là, encore une fois, ce n'est que mon avis, donc ne pas le prendre comme parole d'évangile, mais c'est un peu une réticence philosophique par rapport à ce que ça implique d'être. La base Heroes, hein, c'est quelque chose qui rassemble de plein d'univers différents, qui est ouvert à tous. Et donc forcément, quand on vient parler quand on avait les anciens Open Qualifiers et les Majors, il n'y a pas de restriction. N'importe quelle équipe de 5 amis pouvait s'inscrire aux Open Qualifiers et potentiellement atteindre la BlizzCon. Dans le format fermé de la Ligue, une fois que la Ligue est en place, il y a les matchs promotion-relégation 2 fois par an, mais sinon c'est restreint. Donc il y avait peut-être cette réticence-là par rapport à versus quel jeu Heroes qui représente dans la communauté Blizzard, d'être à la croisée de tous les chemins et de piocher un peu dans toutes les franchises et d'être vraiment ouvert à tout le monde et accessible à tout le monde. Puisque c'est voilà easy to learn, hard to master, quoi, un peu toute la philosophie Blizzard. Donc il y avait peut-être cette réticence là, et il y a une autre qui est beaucoup plus pragmatique, c'est le budget. C'est le format Ligue, le format de la GC 2017-2018, le coût est bien plus élevé que le format qu'on avait les années d'avant. C'est même pas comparable. Donc il y a aussi un effort à faire côté vente de ce côté-là en interne, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier de demander, je vais dire n'importe quoi parce que je vais pas vous dire les vrais chiffres, mais d'être capable de dire bah voilà pourquoi je demande 3-4 fois plus que l'année d'avant, parce que voilà, et il faut être capable d'avoir ce qu'on appelle un joli business case, donc un joli cas d'étude pour montrer voilà qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça sous-entend de nous fournir 3-4 fois plus de budget. Voilà, quelles seront les retombées, tout ça. Donc c'est un travail qui est difficile parce que faut aller voir des mecs de la finance, faut aller voir des gens qui ont une vision un peu plus globale de Blizzard, qui sont beaucoup plus hauts dans la chaîne de commandement. Donc c'est un skill, une compétence à part entière de savoir vendre. Ce qu'on appelle du management vertical, mais vers le haut, du management vers le haut, savoir présenter les choses de manière sous un beau jour pour qu'elles soient validées. Et ça, on avait de la chance, c'est que Sam, c'est un tueur là-dedans. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu la GC aussi rapidement, le format Ligue, et qu'on a eu vraiment cette chance-là. De l'avoir à ce moment-là, c'est parce que lui est super bon là-dedans et que ça nous a aidé sur beaucoup de choses. Pour faire avancer Heroes Esport. Voilà. Donc ça c'était pour la DreamHack Summer. Ensuite il y a eu le premier Summer Regional qui est Valencia. Ouais, DreamHack Valencia. Premier événement entre guillemets où je ne suis pas présent sur place. Je reviens à la DreamHack Summer, mon chef voit que je tire un peu la langue. Et c'était fin juin et je crois que c'était mi-juillet le DreamHack Summer, le DreamHack Valencia. Et regarde, il fait t'as vraiment besoin d'y aller Je fais bah un peu maso, bah ouais quand même, c'est un événement, bon c'est important. Il me dit est-ce que ton collègue peut pas gérer pour toi? Puis tu fais le pragmatique, tu fais bon si effectivement il peut gérer pour moi, c'est bon. Donc c'était mon premier événement où j'y étais pas, donc j'ai pas trop à dire de ce que je me souviens, ça s'est bien passé. Je me souviens plus du résultat. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème et puis en termes ouais, j'étais pas content du broadcast en fait quand j'y repense. Voilà. Quand je vois, c'était vachement sombre. Il y avait beaucoup d'imprimés encore. C'était dans des. Ouais, j'en avais parlé ensuite à DreamHack, pas de manière hostile, mais dire si on pouvait s'éloigner de ça, ça serait cool parce que c'était vraiment un truc où j'étais pas fan à 1000%. De mémoire, il y a eu un problème. Alors c'est peut-être pas celui-là, c'est celui d'après, parce que après la DreamHack Valencia, c'est la Gamescom. Ah non, c'est la Gamescom. C'est la Gamescom le problème. Je confonds. DreamHack Valencia, victoire de Dignitas, il me semble. Je sais plus parce qu'à l'époque c'était My Insanity qui roulait sur tout le monde, mais
Non, c'est Dignitas, 100% c'est Dignitas. Je me rappelle du scénario parce que j'ai confondu. C'est la Gamescom où il va y avoir un énorme problème au niveau de fait de jeu, on va dire. Donc je te laisse, vas-y, excuse-moi. Attends, j'espère, j'essaie de m'en rappeler. Tu te rappelles pas la Gamescom avec le fait que Dignitas ait gagné la compétition? Gamescom, ils arrivent, ils gagnent également la compétition. Première fois dans l'histoire des HGC que normalement le Major qualifie l'équipe gagnante. Et c'est la première fois qu'une équipe gagne les 2 Majors. Donc, qui est qualifié? Et le problème, c'est que c'est dans ce cas le finaliste. Sauf que à Valencia, le finaliste c'était Fnatic. Et à la Gamescom, le finaliste c'était My Insanity qui venait de devenir Misfit. Du coup, on qualifie qui? Et du coup, t'as dû te taper un BO3 derrière avec Misfit et Misfit et Fnatic qui jouent dans un BO3 alors que Misfit revenait du loser bracket et du coup il s'était tapé 3-4 matchs de la journée et c'était pas prévu dans le planning, donc ça a fini à des heures pas possibles avec des joueurs qui sont complètement lessivés. Et finalement victoire de Fnatic face à Misfit. Misfit gagnait 1-0 et ils perdent le BO3 qui était organisé à l'arrache puisque c'était pas prévu. Ils gagnent 2-1 et des matchs, mais il y avait beaucoup d'erreurs parce que ils étaient tous crevés. La fatigue, mais c'était impressionnant. Et du coup, je me rappelle que tout le monde avait été marqué parce que les joueurs de Misfit, ils étaient dans le caniveau, quoi. Ils étaient au bord de la rupture. Problème de règlement. Cap à couvert. Enfin, cap à couvert. Couvert et pas couvert, tu vois, il y a très peu de zones grises dans les règlements qu'on fait. Mais c'était effectivement... tu te dis, dans ces cas-là, quand tu es responsable e-sport, tu dis toujours, ok, on veut que ça soit le plus juste possible. Tu peux considérer que tu vois, le jeu a évolué entre temps, que la deuxième compétition, le niveau de jeu s'est en relevé, le finaliste est plus méritant que celui d'avant. Mais tu vois, vu que l'apparemment n'a pas été le même, est-ce que tu vois, le finaliste du premier tournoi, il a eu un tournoi plus facile que le finaliste du deuxième major? Donc c'est en l'espace de quelques minutes, il faut essayer de prendre le plus d'éléments possibles pour se dire, ok, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait pencher la balance d'un côté ou d'un autre? Et il reste toujours cette option de se dire, ok, match de départage, mais problème parce que sur l'intégrité de la compétition, sur une équipe qui vient qui a déjà été éliminée versus une équipe qui vient d'enchaîner les matchs de l'autre côté. Dur, qui vient de subir une défaite. Et c'était. Les autres ont eu le temps de se recentrer, qui a peut-être montré plus de choses en finale aussi, parce que ils espéraient gagner, donc peut-être les pocket strats qu'ils avaient, ils les avaient gardés jusqu'à la finale, et du coup derrière leur faire un match de départage, s'ils ont plus de pocket strats à leur dispo, ils n'ont pas préparé le match non plus contre cette équipe. Voilà, c'est. Et pire que ça, parce que Misfit en plus, je crois, gagné 2-0 dans le BO5 final. Je crois que c'était 2-0 et finalement ils perdent 3-2, un truc comme ça en plus. Donc ils perdent la finale 3-2 alors qu'ils gagnaient, ils dominaient. Et c'est je vais pas dire de bêtises, hein, mais de mémoire on avait discuté aussi avec les joueurs, hein, on n'avait pas non plus ils étaient pas très chauds, mais ils ont dit ouais, ok, c'est quand même en se disant, et si ça avait été l'inverse? Ouais, bien sûr. Ils sont aussi pragmatiques, c'est des compétiteurs, mais tu vois, quand tu exposes les choses clairement, tu dis bah voilà, je suis désolé, mais pour être le plus juste possible, je pense que le mieux c'est un BO3. Les joueurs se disent ouais, au fait. Il me semble pas que ça ait posé problème. Enfin, moi je suis pas derrière le truc, mais il me semble que la plupart des joueurs étaient d'accord pour le coup. Ah non, il y a pas eu de. Ils en avaient beaucoup parlé sur Twitter en fait derrière. Les regards étaient vides, quoi. Ouais. C'est un coup, quoi. On vient de se taper une défaite. Faut enchaîner un BO3 pour jouer une place qualificative pour la BlizzCon. Il y a énormément d'argent à clé, tu vois, parce que tu vas à la BlizzCon, même si tu fais top 8, tu récupères quand même de l'argent. Donc je peux comprendre les joueurs qui sont là un peu embêtés par ce cas de figure. Et d'ailleurs, encore une fois, hein, un problème du format de 2016 qu'on a gommé en 2017 en passant au format League, quoi. Et encore une fois, les erreurs, on apprend des erreurs et
et pour éviter que ça se reproduise, on change des choses l'année d'après. Donc la particularité aussi de la Gamescom, alors Gamescom c'est gigantesque, hein, il y a 300 000 visiteurs, c'est une usine, il y a tellement de monde, c'est pour passer, il faut se faufiler entre les gens. Il fait 30 degrés, donc t'as tous les gens qui sont en sueur. Enfin, c'est une expérience. Ça pue. C'est moi, ça pue, c'est terrible. Voilà, très bon souvenir. Hein. Et puis on était. Ok, je note. Sur un... Fabien aime la sueur. Ouais. Non, mais on était en plus dans un hall séparé du reste parce que Blizzard avait un stand. De manière régulière chaque année à la Gamescom, je crois de mémoire c'est là aussi qu'avait été annoncé Légion. Oui, il me semble. BlizzCon 2016, Légion. Avec le Légion Café juste à côté pour aussi. Légion, et c'est vrai que c'était cette année-là d'ailleurs, oui. Je sais plus. Oui, parce que c'est l'une des rares extensions qu'ils n'ont pas annoncé à la BlizzCon. Et il me semble. Je sais plus par contre ce qu'ils avaient annoncé pour Heroes, pour le coup, Gamescom. Parce que je sais aussi, un des problèmes, et que vous aviez mis en place l'année d'après, bon j'anticipe un peu, c'est que ça c'était un sentiment, nous en tant que créateurs de contenu, c'est vrai que on était un peu étonnés que Blizzard lors des annonces, enfin lors des gros événements e-sport n'annonce pas, parce que là Gamescom c'est littéralement et à la fois e-sportif et contenu d'annonce pour Blizzard. C'est l'une des rares, Blizzard c'est que BlizzCon et si il y en a un en Chine aussi je crois, mais sinon c'est quasiment que la Gamescom et la BlizzCon où Blizzard fait des énormes annonces et il n'y avait jamais vraiment de lien en fait entre l'e-sport et les développeurs en fait. Ouais, je crois que c'était la première fois qu'il y avait une aussi grosse annonce à la Gamescom de la part de Blizzard et ça avait été une bataille avec le siège parce que ils voulaient la BlizzCon. BlizzCon c'est un peu là où ils veulent concentrer toutes les annonces et du coup ça avait été un peu le timing s'y prêtait. Mais ça a été aussi, c'était une bête gigantesque pour ceux qui ont géré ça, l'annonce, tout ça et le surplace. Ça a été, je me souviens, ça a été un enfer pour les équipes qui ont géré ça, les pauvres. C'était en plus de tout ce qu'il y avait à côté, parce qu'on avait les concerts live et d'autres choses, donc il y a plein de choses sur le stand. Il y avait beaucoup de PC à disposition aussi pour essayer les jeux, les dernières mises à jour, tout ça. Donc c'est une grosse machinerie Gamescom en termes d'investissement Blizzard. Et bien vu le chat, c'était Machines of War, c'était l'événement StarCraft, il me semble, avec Zarya, Larak, je crois que c'est celui-là. Oui, exact. Bien vu, très très bon. Et exact. Ouais. Mais la Gamescom, c'était. Donc et Castalman sur place. Petit hall. on était un peu plus loin. Et la particularité aussi, c'est que c'était la première compétition officielle d'Overwatch, l'Atlantic Showdown, qui était gérée par mon collègue. Avec Rogue. Du coup. Et on était limité, donc eux aussi bossaient avec ISL parce que c'est ISL qui gère pas mal de choses à la Gamescom. Et on était limité un peu en budget, donc on a partagé la scène. Donc Heroes et Overwatch étaient partagés et ça a été un enfer logistique. Parce et surtout que c'est 6, nous c'est 5. On pouvait pas mettre trop d'imprimés parce que fallait que dans la nuit ils collent tous les imprimés Overwatch. Nous c'était du 5 versus 5 mais du 6 versus 6, donc il y avait aussi il fallait qu'on crée une stage à la base une scène qui soit assez large pour accueillir 6 PC de chaque côté. Ouais, donc voilà, ça a été une question d'entente. Et puis dans les jours de préparation aussi il y avait l'histoire de nous on devait faire nos préparations, donc nos répétitions, mais on finissait nos répétitions je sais plus à 18-19 heures et mon collègue arrive à 18-19h, il fait merci parce que d'avoir pris du retard pour la répète parce que moi j'attaque la mienne, je suis couché à 4h du matin là. Donc ça avait été la folie parce que encore une fois c'est des événements qui ont des dates, on peut pas faire n'importe quoi n'importe quand, c'est loué pour un certain nombre de jours, donc on peut pas se pointer 3 semaines avant et dire on va faire notre répète, laisser notre scène dans un coin là, on reviendra dans 3 semaines, c'est juste pas possible, donc ça a été assez compliqué. C'est vrai que mon collègue était fou de ce BO3 à rajouter parce que déjà c'est qu'on vrai, avait plus de temps oui. prévu et en plus de ça on rajoute un BO3 qui fait 3 games.
c'est une blague, hein, mais il est en train de se couper les veines dans la salle de prod. Surtout que les games étaient longues, parce que comme ils étaient crevés, ils faisaient des erreurs. Ouais, il était, mais on va couper les PC, quoi. Il voulait couper le courant et passer à autre chose, quoi. Lui, il attendait pour mettre en place sa scène, parce que c'était le lendemain matin qu'il attaquait super tôt, parce qu'il avait aussi un nombre de jours limité, il passait après Heroes. Donc il était au bord du gouffre. Et je le rappelle, place pour la BlizzCon. Donc les mecs étaient morts et du coup il y en avait aucun. Je crois que j'ai rarement vu une game aussi conservatrice. Genre personne ne prenait de risques. Genre un mec prend la vision sur le boss, il y en a un qui arrête et l'autre qui se barre. Genre j'ai rarement vu ça. Genre il y a très peu de prise de risque. Du coup les games étaient longues en plus. Et c'était l'horreur. Mais elles étaient intéressantes. Mais très très peu de prise de risque parce que bah BlizzCon et tout le monde crevait. Et du coup ça doit te faire pas mal sourire de savoir que maintenant Overwatch 2 passera à 5 joueurs de 6, ce qui serait pour la scène plus simple. Ouais, on pourra en reparler, mais c'est plus... Non mais... Le 6 contre 6, au final c'était unique à Overwatch, quoi. Les autres jeux c'est plus du 5 contre 5. Voilà, hein, on a essayé de faire quelque chose différemment. Non mais on n'y pense pas pour préparer des scènes. Je sais qu'Overwatch par exemple au niveau francophone en tout cas, c'était très compliqué d'organiser des LAN parce que 6 joueurs c'est un cash prize qui demande plus parce que sinon les joueurs gagnent rien. En termes de préparation de scène c'est vraiment très 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 compliqué. On l'oublie un petit peu. Ouais, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais les gens ont l'habitude de faire 5 un peu, on a toujours fait comme ça, tu vois, un peu comme dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, quoi. On a toujours fait comme 3 ça. mois. Et donc t'arrives et tu dis, bah maintenant c'est 6 versus 6. Et en face, c'est les jeux de Merlan-Free, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi 6 Mais Overwatch se fait rattraper par la méta qui fait que maintenant 6 contre 6 c'est pas super cool à regarder. Et puis tu te rends compte aussi qu'en termes de logistique, de visuel et d'informations à l'écran, c'est plus simple quand tu as 2 joueurs en moins. Ça sera forcément plus simple. Il y aura forcément moins d'informations. C'est mieux pour tout en fait. Logistique, financier, visuel, spectacle, c'est mieux pour beaucoup de choses en final. Voilà, mais du coup, c'est pas parce que on peut pas leur en vouloir d'avoir essayé. Oui, bien sûr. Voilà, hein, des fois, pour changer la norme, il faut bousculer, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Complètement. C'est pas passé, mais c'était, moi je trouve, de l'approche, je me suis dit, bah ça vaut le coup d'essayer, quoi. Parce que pourquoi toujours 5 versus 5 ? Qui a inventé cette règle, quoi ? Qui s'est dit, bah voilà, c'est le format pour tous les jeux en équipe, c'est 5 versus 5. D'où ça sort? Quelqu'un essaye, arrive et dit on va faire du 6 contre 6. Du coup, si vous êtes une boîte qui cherchait à faire de l'e-sport, le 4v4 peut être intéressant aussi. Voilà. Moins cher en plus, beaucoup d'arguments, innovation et moins cher. Alors, c'était quelque chose et du coup fin de Gamescom, donc on rentre, cool, et c'est là qu'arrive la belle blague entre guillemets. Donc est prévu en Europe chaque année pour les gens du département e-sport, on a une semaine de prévu, entre une semaine et 15 jours de prévu aux États-Unis, un petit programme d'échange où on va voir, on est invité aux États-Unis et on passe du temps avec l'équipe globale, donc qui gère depuis le siège l'intégralité du programme, et c'est l'occasion aussi de rencontrer les gens de relations presse globaux, de rencontrer les devs, de rencontrer vraiment les équipes de devs, parce qu'elles sont toutes localisées au siège à Irvine. Il n'y a pas de développeurs à Versailles, il n'y a que les fonctions de support. Donc on est amené pendant une semaine, 15 jours à être envoyé là-bas. Donc premier voyage aux États-Unis pour toi au final. Premier voyage aux États-Unis. Alors, c'est pas vraiment juste après la Gamescom, mais c'était prévu que j'y aille courant septembre. Bah, il y avait un énorme trou de toute façon, puisque BlizzCon c'est début novembre et Gamescom c'est fin août. Donc au final, il y a un gros trou en termes de. Il y a un gros trou effectivement entre les deux, mais qui est nécessaire parce que la BlizzCon ça a servi de pause. C'est un monstre, c'est un kraken. Et ça a servi de pause parce que, on le rappelle, BlizzCon novembre. Les qualifiers, donc les majors pour qualifier à la BlizzCon, ont lieu juillet, août. Donc septembre, octobre. En Europe, il faudrait voir les timings pour l'Asie. C'est vrai. Il y a peut-être des trucs un peu plus tard. C'est vrai. Mais effectivement, c'est possible. Mais de toute façon, cette pause entre guillemets ou ce temps faible pour le programme est nécessaire au vu de l'investissement qu'il y a pour la BlizzCon. On va y revenir plus tard. Donc c'était prévu une semaine, 2 semaines. Je dis bon, ok. Cool, super, Californie, ça fait plaisir, pourquoi pas.
Et là, recoup de mon manager qui m'appelle, alors je sais plus si c'est un soir tard ou machin, mais qui m'appelle sur mon téléphone, il fait ouais Fabien, j'étais plus au bureau, il fait, ouais, tu te souviens, je viens d'avoir les US au téléphone, tu te souviens, une semaine, 2 semaines, je fais ah ouais, bah, toujours partant, pas de souci. Il me dit ok, qu'est-ce que tu dirais de 9 semaines? 9 semaines, qu'est-ce que 9 comme Monsieur le 9? Ouais 9 semaines. En fait, bah, on va lancer enfin voilà, vous allez lancer le SGC l'année prochaine. Ils ont besoin de bras. Ils ont besoin de gens pour être sûr que le programme est sur les rails et qu'il y ait tout qui soit en place. Est-ce que ça te tente 9 semaines? Donc là, je fais il me dit, je te conseille de dire oui. Ta carrière, c'est bien d'accepter, tu vois. Et je me dis, c'est entre 2 semaines et être 9 semaines avec les États-Unis, ça fait quand même envie. Donc j'appelle ma copine qui avait prévu, tu vois, de venir une semaine pour elle faire ses trucs de son côté. Californie, je fais oui. Alors tu vas rire, Tu te mais rappelles les vacances chez la belle-mère? mais en fait, ça sera plus 9 semaines. Sa réaction initiale me fait c'est mort, c'est même pas, tu y vas pas et tout. Donc la pilule est un peu dure à passer, tu vois, mais on fait, voilà, ça passe. Et puis finalement, on se dit ouais, bah ok, c'est une aventure, on va le faire 9 semaines. Et en fait, du coup, je débarque aux US et on me dit bah voilà, Fabien, merci d'être venu. Tu vas, voici tes tâches. Donc, je passe du temps avec Sam et il me dit bah écoute, j'ai besoin d'un règlement pour la GC et j'ai besoin que tu rédiges tous les appels d'offres pour les événements et pour l'Open Division. Donc j'arrive. Bah écoute, c'est parti mon ami. Donc ouais vas-y. Pour les non-initiés, l'Open Division, du coup, c'est la Ligue 2, en gros. Les HGC, c'était Exact. la Ligue 1, on va dire, le championnat d'Europe. Plutôt que dire Ligue 1, parce que Ligue 1, ça donne donne l'impression que c'est français. Première Ligue, donc en gros HGC. Et ensuite HGC Open Division, qui est du coup la Ligue 2 européenne, mais aussi américaine, coréenne et chinoise. En gros, vous avez la première division, c'est tout simplement les HGC normaux. Et du coup, Open Division, c'est tout le monde peut s'inscrire. Qualifier à l'ancienne, on va dire, pour pouvoir potentiellement à la mi-saison, parce que ça se faisait sur 2 ans, il y a 2 championnats du monde. Donc, 2 fois dans l'année, il y avait des up and down, donc en gros, tout simplement des matchs de promotion et de relégation. Donc, c'était vraiment le moment où des équipes amateurs peuvent se qualifier pour le championnat professionnel, en gros. Oui, et effectivement, et c'est là donc comme toute entreprise normale entre guillemets, ça c'est soumis à un appel d'offres, c'est-à-dire que on monte un dossier d'appel d'offres où on l'envoie à tous les partenaires potentiels en disant voilà, faites-nous votre meilleure offre. Donc c'est un listing de tous les besoins, que ce soit pour l'Open Division ou pour les événements offline, tout ce qu'on attend. Donc on se sert de toute l'expérience passée et du coup c'est pour ça qu'ils m'ont demandé pour les événements offline. Donc offline, les événements physiques. C'est ok, qu'est-ce qu'il faut pas oublier quoi? Ce dont on a besoin? Quel est le soutien logistique en termes de production? Quel est le nombre de personnes minimum? Qu'est-ce qu'il faut sur place? La scène, comment est-ce qu'elle doit être? Quelles sont nos attentes? Voilà. Donc tout ce listing là est fait en 9 semaines. Donc ça a été une chance extraordinaire parce que du coup passer de simple invité pour une semaine entre 1 et 2 semaines. Je faisais entre guillemets partie de l'équipe US Global où j'étais dans toutes les réunions. J'avais les réunions aussi avec la Corée parce que eux faisaient des réunions avec la Corée, mais moi en tant que région, je faisais jamais de réunion avec la Corée parce qu'on est. Oui, vous étiez séparés quoi. Pas de lien T'étais Europe, de parenté quoi. Sauf sur les mondiaux, c'est tout quoi. Voilà, exactement. Donc là, c'était différent et voilà, ça a été une exposition plus prolongée à la culture américaine, leur façon de faire, leur façon de voir les choses, et ça a permis d'abattre pas mal de murs et d'incompréhension et vraiment d'apprendre à se connaître et à se respecter à travers le travail, d'avoir été ensemble. Donc c'était vraiment très cool et ouais, ça a duré toutes ces 9 semaines là où à la fin le règlement était prêt. Alors il a été un peu changé parce que le département légal est passé par-dessus. Donc t'imagines, moi français qui écrit en anglais un règlement
Derrière, le département légal US, il a dit oulala, ça c'est pas possible. Ce ça, mot-là, il faut non. changer de terme, voilà, tu as les trucs philosophiquement, tu vois, qui sont faits pour avoir un truc bien carré et tout, mais légalement, tu peux pas, par exemple, tu peux pas contraindre, par exemple, des joueurs à faire telle ou telle chose, c'est pas légal. Tu vois, donc le département nous a dit bon, ça c'est pas possible, ça on change. Mais voilà, le rule set SGC peut considérer que j'en ai la paternité partagée. Euh, et ensuite, bah voilà, l'appel d'offres sur les événements offline donc qu'on a envoyé donc pour l'année d'après. Donc vous voyez que l'année en fait, on a bossé aussi sur le planning du coup. Tous les matchs, pas les ordres des matchs et pas les équipes, mais tous les matchs étaient, on avait le planning de l'année déjà prêt en fait. On savait déjà fin 2016, toute l'année 2017 comment elle allait se dérouler, quelles étaient les dates. Alors on avait des fenêtres pour les événements offline parce qu'il y avait plusieurs semaines de césure entre les différentes phases. Mais on avait voilà entre les phases et les segments, mais donc on avait déjà prévu à peu près quand allaient être les événements offline, quand allaient être toutes les semaines de saison régulière. C'était quelque chose qui était prévu en amont. Ça nous a permis aussi via cet appel d'offres que j'ai mené d'avoir une idée aussi du budget qu'on va demander parce que dans les grandes entreprises voilà le budget est validé l'année d'avant pour l'année d'après. Donc en 2016, on sait exactement combien on a de budget pour 2017. Et ensuite, c'est à nous d'être intelligents pour le dépenser, pour pas dépasser en fait, parce qu'il n'y a pas de rallonge à part. Bon, ça arrive des fois qu'il y ait des coûts inattendus. On peut avoir, il y a des petites marges d'erreur qui sont autorisées, mais vous ne pouvez pas exploser votre budget de 100%, c'est quelque chose qui se fait pas. Et ça je pense que beaucoup de joueurs en ont pas conscience. On oublie énormément ce genre de choses. C'est important de le rappeler. Donc c'est pour ça que d'avoir tout mis à plat pendant ces 9 semaines, de s'être mis d'accord, on a discuté du format. C'est là que c'était Matt aussi qui poussait pour le format, ce qu'on appelle Phoenix Bracket, qu'on a vu pour le MSB, donc où on a le loser bracket, des poules en BO2 avec le top 2 qui part en winner bracket. Ah oui, non, d'accord, ok, pardon. Le 3-4 qui part en loser bracket et les deux derniers éliminés. Ça c'est quelque chose que il m'en avait parlé, moi j'aimais bien le format aussi et c'est un moment où je me suis assis avec Sam en one-on-one et je lui ai dit je veux ce format et il m'a dit Fabien ça rentre pas dans le budget, dans le broadcast là, non dans le broadcast et j'ai dit on rajoute 2 jours de broadcast. Il m'a dit t'as le budget, je lui ai dit je m'arrange pour que ça rentre dedans et il m'a dit ok c'est validé. Donc ça a été validé en 3 minutes. Et derrière, moi j'étais content, mais je claquais un peu des fesses parce que je me suis dit, maintenant tu t'es engagé, faut que tu arrives à baisser le prix pour que ça rentre dans le truc, tu vois. Mais trop content parce que tu te dis, voilà, on a un format où on va avoir du double élimination, on va avoir des phases de poule qui comptent vraiment, tous les matchs vont compter. C'était BO2, donc ça voulait dire que les équipes pouvaient faire match nul aussi, tu vois, donc il n'y avait pas vraiment de... Tu peux avoir des stompes, des 2-0 ou des machins. D'avoir des BO2 par rapport à des BO3, ça te permet aussi en amont d'être capable de prédire la durée des broadcasts. T'as moins de variance, parce que la variance, tu vas jouer 2 matchs quoi qu'il arrive. Donc c'est la durée des matchs qui va faire bouger un peu la durée de ton... Oui, c'est ça. ton match, mais tu t'as pas entre 2 et 3 games. Là, tu as forcément 2 games qui sont joués pour chaque match. Et vous êtes inspiré des Gold Series ou pas du tout? Les Gold Series, le championnat chinois. Oui, c'était en. Matt s'était inspiré de ça aussi, là aussi, mais c'est vrai que format parfait. Pour nous, c'est important maintenant que j'ai expliqué les contraintes qu'il y a en termes d'heures supplémentaires, de bien maîtriser la longueur d'un broadcast, etc. Pour rentrer dans les clous, pour rien qu'avoir des bonnes relations avec ses partenaires, parce que même si on paye pour un service, qui est de faire un broadcast, un certain nombre de matchs, avec un nombre de maps qui peut varier en fonction si c'est un BO3, BO5, il y a un moment où il y a une différence entre payer quelqu'un pour faire 6 heures de broadcast et 15 heures par jour. Si on lui fait faire 15 heures de broadcast, le partenaire il est pas content et on retravaille pas avec lui l'année d'après, ou il nous met 3 fois le prix dans les dents. Donc c'est aussi un exercice de jongle. On essaye toujours d'avoir des compétitions qui sont intéressantes à regarder, d'éviter les matchs, avoir des BO5 avec des équipes qui vont se faire stomp tout le long. Un 3-0 et un 3-2, c'est pas super intéressant non plus. Donc toutes ces considérations rentrent en compte quand on fait le planning en avance, de se dire ok quel est le format qu'on va adopter pour l'année d'après. C'était en tout cas voilà pour le MSB c'était la grosse victoire. J'ai juste dire un autre point
très très bon du BO2 pour avoir commenté à peu près tous les types de championnats, on va dire, européens, coréens, américains, etc. Deux gros avantages du BO2, comme tu l'as dit, c'est la durée. Ce qui fait aussi que c'est des super spots publicitaires. Faut pas oublier qu'en Chine, les Gold Series, c'est pas Inven c'est coréen. C'est NetEase qui s'occupe des Gold Series. Et du coup, c'est vrai que pour vendre pour vendre le tournoi auprès de partenaires, etc., c'est vrai que c'est très très bon. Et même pour aussi les spectateurs en tant que fans, par exemple, les Gold Series, ce qu'ils font, c'est que du coup, chaque jour, toutes les équipes jouent. Ce qui fait que si tu es fan de Fnatic, tu vas regarder tous les jours. Alors que dans d'autres formats, ça veut dire vendredi ça m'intéresse pas, je le regarde pas, samedi je vais regarder. Alors que du coup en Gold Series par exemple, si tu es fan, je sais pas moi, de... Je sais pas, j'ai pas d'idée en tête, imaginons Edward Gaming. Edward Gaming joue le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est leurs 3 BO. Voilà, c'est le BO2. Oui. Non, c'est ça, et on en reparlera un peu plus pour l'année 2017 sur le MSB, mais il y a aussi l'ordre des matchs qui sont travaillés en amont pour s'assurer que, par exemple, on fait jouer les équipes coréennes assez tôt le matin dans la matinée, heure française, enfin heure suédoise qui est la même heure, mais pour que ça soit le prime time, que ça soit 20h ou 21h en Corée, pour que les gens aient fini le boulot et qu'ils aient l'occasion en rentrant le soir de se dire voilà, maintenant je vais manger devant mon match, je vais pouvoir suivre mon équipe coréenne, et plutôt que de se connecter pour voir, j'ai rien contre eux, mais Australie contre Amérique du Sud, ça les intéresse pas forcément, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance. Versus nous, en tant qu'Européens, on va plus soutenir les équipes européennes, ce qui est logique. C'est tout à fait logique. Le sentiment d'appartenance. Mais voilà, ça aussi c'est travaillé, et vous pourrez aller voir sur les VOD, tout ça, l'ordre des matchs. C'était fait pour que justement on touche à chaque fois au maximum le prime time pour les équipes. Du coup, ça c'est décidé 6 mois avant, hein, voire plus avant. Parce que là, vous êtes sur septembre, en gros, septembre-octobre, globalement. Exactement. Donc, ça bouge encore un petit peu, hein, et ça peut glisser d'une semaine ou deux, mais c'est vraiment, sinon, le format, tout ça, c'est vraiment déjà décidé. On a une petite idée aussi d'où vont être les événements aussi, parce que, le premier Western Clash, grosso modo, on sait que c'est à peu près dans la même zone que Katowice. On sait que le Mid-Season Brawl, c'est un peu aussi dans la zone de la DreamHack Summer, donc on se doute que les partenaires aussi vont se positionner par rapport aux événements qu'eux organisent déjà, parce que pour eux aussi ça fait une économie de coût, parce qu'ils louent déjà la grosse DreamHack Summer, donc rajouter une scène dans un coin, ça leur coûte moins cher que de relouer à un autre moment tout le palais des congrès à Ion Shopping. Alors petit rappel pour les non connaisseurs, donc Mid-Season Brawl et tout simplement Western Eastern Clash, c'était l'idée donc via le championnat fermé, donc une ligue, tout simplement la ligue, avec donc 8 équipes par région, donc 8 équipes nord-américaines qui jouent ensemble, 8 équipes européennes qui jouent ensemble, 8 équipes chinoises qui jouent ensemble, et 8 équipes coréennes qui jouent ensemble. AGC Corée, AGC Chine, AGC Europe, AGC NA, donc Amérique du Nord. Le Western Clash et l'Eastern Clash, c'est tout simplement une compétition qui coupe la période de championnat en deux, avec un événement de l'Ouest, Europe contre Amérique du Nord, et un événement de l'Est, Chine contre Corée. Ça... Alors en plus ça n'avait pas de valeur de qualification puisque c'était en championnat, donc c'était... Enfin il me semble pas, donc oui c'est même sûr. Et le championnat c'est juste qu'il y avait de l'argent à se faire pour les équipes quoi. Et une fois le championnat terminé avec la deuxième partie de saison, ça permet de couper, d'avoir une pause en fait entre dans le championnat. Et comme il y a 2 championnats du monde, le Mid-Season Brawl, c'est justement l'idée que c'est le championnat du monde de l'intersaison. En gros, c'est le premier championnat du monde qui a lieu l'été, DreamHack Summer, avec cette fois les deux qualifiés de chaque région, donc Europe, Nord-Amérique, Amérique du Nord, Chine et Corée, qui vont s'affronter, sans compter dans ce qu'on appelle les wildcards, donc tout simplement les équipes des régions mineures, des régions mineures, donc Océanie, Amérique du Sud, Taïwan et SIA. Et Asie du Sud-Est. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça permettait d'avoir en fait tout simplement toutes vos équipes pour le championnat du monde. Et ensuite, on repart bis repetita avec nouveaux championnats européens, coréens, etc. Et on finit sur le deuxième championnat du monde qui était la BlizzCon. Voilà.
Donc le Mid-Season Brawl, c'est le premier championnat du monde en gros. Exactement, et et c'est bien que tu le soulignes parce que il y a aussi, de notre côté Blizzard, il y a cette volonté aussi. On se rend compte qu'une ligue online, enfin, je sais pas si League of Legends avait déjà adopté son format League Offline avec un public, Ah oui, il mais l'avait il y depuis. avait vraiment la volonté aussi d'avoir une connexion entre les fans Oui. et les joueurs et d'avoir des événements physiques. Et en fait, si on enlevait les clashs, on se rendait compte qu'il y avait très peu de temps avec le public. Ah, Il c'est y avec avait deux que le quoi. Mid-Season Brawl et les SGC Finals, et c'était, voilà, on voulait rajouter 2 étapes supplémentaires au milieu, et c'était l'occasion aussi d'éviter de casser un peu les silos, parce que sinon t'avais 6 mois où les équipes européennes jouaient qu'avec des équipes européennes, alors qu'on sait que quand on fait clasher IUNA et Corée et Chine, il y a toute la période, les 2-3 jours avant de scrims, où D'entraînement du on coup. va voir les strats, on va faire évoluer la méta, potentiellement faire évoluer le jeu. Donc pareil, pour la compétition de manière générale, c'est bien mieux d'avoir ces petits rappels de temps en temps, ces petites piqûres d'événements offline pour contenter les fans, pour casser les silos euh, euh, et que ça fasse évoluer la scène e-sport dans le bon sens. Et effectivement, merci de m'avoir corrigé. Western Clash, Eastern Clash qualifiait une troisième équipe pour ta région. Donc c'était généralement l'Europe qui qualifiait. Pas en 2017. Ah, c'est vrai, c'est en 2018. Nouveauté bien vu, bien vu. Donc, C'est d'ailleurs, enfin, c'est c'est- pas c'est- peu fier d'en être l'investigateur, d'avoir ému cette idée et sans aucune honte, je me suis inspiré de Ligue 1. Parce qu'ils ont fait ce système-là de mémoire pour leur événement de mi-saison, je sais plus comment il s'appelle. C'était le MSI, MSI. Ouais, MSI, le MSI de mémoire, l'équipe gagnante fait gagner un slot supplémentaire à sa région. C'est de mémoire, et j'ai vu ça, je fais c'est une super bonne idée. Et le reproche qu'on faisait à Eastern Clash et Western Clash Qui à peu servent à près au rien. courant de la saison, c'est qu'à part le prize pool, ça servait pas à grand Hmm. chose. C'était déconnecté du Du reste reste du de la saison, programme. ouais, c'est ça. Et là, on avait réglé ce problème-là parce qu'en fait, du coup, maintenant, ça donnait un slot supplémentaire, En et ça avait plus, un double effet qui se coule, c'est qu'aussi, on s'assurait que les régions majeures avaient plus de représentants aux événements globaux, donc donc le plus de niveau de la spectacles. compétition Voilà. allait être plus élevé. Et, Et et la les régions rivalité. avaient quand même leur chance de venir parce qu'elles avaient leur Horizon Clash et je me souviens plus le nom, c'était Horizon Clash et il y avait un autre nom aussi, il y avait un Oui, autre nom l'Horizon Clash pour. pour les équipes mineures. Enfin, Ouais, ouais, mais il y avait un autre nom aussi pour les je me équipes souviens pas. Asie, Intercontinental Clash. Voilà, c'était ça le nom de D'accord, l'autre. ouais, je m'en souvenais plus, celui-là. Voilà. En plus, c'est bête parce que j'ai regardé tout à l'heure pour réviser, tu vois. Pas de Mais du soucis. coup, c'est bon, je m'en souviens. Mais voilà, donc J'ai on pas le temps avait de les quand même. cast, j'avais les 4 autres. Mais ouais, c'est ça. Toi, aucune honte de s'être inspiré quand un format Oui, et qu'on trouve intelligent chez les compétiteurs. Bah ouais, bien joué les gars, on prend ça, c'est une bonne idée. Et ça nous a du coup permis de pas recoller les morceaux parce que c'était pas cassé, mais vraiment d'inscrire, d'avoir un fil rouge tout au long de l'année, et c'est la ligue régulière, mais qui a des éléments clés. T'as des trucs qui te permettent de rajouter des slots pour les événements globaux. En plus, c'est intéressant, alors ça va être une question un peu. Mais c'est intéressant que t'en parles parce que Blizzard, d'expérience, on les connaît un petit peu pour parfois vouloir tellement innover que du coup ils s'inspirent pas de la concurrence parce qu'ils veulent faire leur propre truc. Tout le monde leur dit c'est une connerie et finalement bah non, on fait notre truc parce que nous c'est Blizzard donc on innove tout ça et finalement bah après machine arrière et en fait c'était pas si mal de faire ça. Donc c'est bien aussi de rappeler que bah il y a aussi de l'inspiration de temps en temps et d'ailleurs on pourra peut-être en parler plus tard, je sais pas si mais League of Legends et Riot va aussi s'inspirer de d'Heroes et de Blizzard pour d'autres intégrations dans leur propre Le League, bien sûr, avec le jeu en lui-même, quand on voit la grande force, pour avoir parlé avec les gens, les équipes de production, par exemple DreamHack ESL, ils travaillent aussi avec Valve, et ils travaillent aussi avec League, donc ils sont aussi fans de MOBA et ils connaissent les points forts et les points faibles, et ils nous disaient qu'ils entendaient des discussions comme quoi, effectivement, par exemple Riot, ils étaient là, ouais, ça fight tout le temps. Toi, il n'y a pas de phase de laning. Heroes, ça fight tout le temps. Les équipes se retrouvent pour faire du 5 versus 5 autour d'objectifs. C'est trop cool.
Tu vois, et à l'époque, c'était le vieux dragon qu'ils avaient là, qui rapportait juste de la gold, et il y avait juste le baron Nashor. Mais sinon, il y avait pas vraiment d'opportunité. Tu pouvais faire 45 minutes de game où chacun sur sa lane, avec le jungler qui fait son passing pour faire des ganks. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de gros teamfight à part À part en au fin de baron. partie. Hein. Et du coup, ils ont mis ce système de dragon, Dragon Soul, tout ça, qui force les équipes à toutes les 5 minutes. Normalement, enfin c'est ce qu'on voit en tout cas dans la méta dernièrement, c'est que les équipes vont aller contester les objectifs et le Herald, hein, oh là là, Le ça me héros rappelle en français, je quelque crois. chose dans Heroes, comme si c'était des camps de monstres que tu capturais et qui allaient sur une lane tout seul attaquer les bâtiments adverses. Ça me rappelle un truc. Oh, ouais, ça me rappelle un truc aussi. Je sais pas dans quel autre MOBA j'ai vu ça. Mais Je ne donc sais du pas. coup, c'est bien aussi. On voit aussi que la compétition s'est inspirée Dota, le système des talents. Ouh là là, mais ça vient d'où ça? Ça me dit quelque chose aussi. Avoir ajouté ce système des talents bien après la sortie du jeu. Donc il y a voilà, tous les détracteurs de Heroes of Storm. C'est tellement un si horrible jeu que ça. Pourquoi les autres se sont inspirés pour certains éléments de gameplay? Voilà, posez-vous des questions. Alors, pour le coup, on a pas mal commencé déjà à parler de 2017 parce que c'est quand même quelque chose de fou. On va peut-être conclure 2016 avec la BlizzCon. Puisque bon, c'est vrai que pour toi, bah, forcément, on parle de 2017 parce que tu étais dans les plans du coup de 2017. Mais BlizzCon, tu n'y as pas été? Je sais pas si tu Si, si j'y tu étais y parce étais que du coup. c'était C'était dans la période dans des 9 les 9 semaines. semaines. Ok. Et il restait juste un dernier point avant sur les 9 semaines. C'est aussi la première fois que je mentionne les Nexus Games à Sam. Ah. Alors, Qui était mon projet qui pour moi est quelque chose qui devrait être fait aussi, même si sur quelqu'un League de of Riot Legends. entend ça, mais Ouais. sur League of Legends aussi, par pays, Alors, est-ce que tu peux rappeler avec ce que des c'est équipes pour ceux qui nationales. connaissent? Ouais, voilà. Donc c'est système basé sur le sport avec équipe nationale. Et c'est là où j'ai pitché le truc. Alors j'avais préparé une petite présentation, un PowerPoint. Mais j'avais déjà prévu un système avec des skins aux couleurs des pays, avec un compendium, donc les gens pouvaient acheter des skins et une partie était reversée dans le prize pool du Nexus Games. Voilà, c'était poussé assez loin le truc. C'est Nation Euh, Wars qui t'ont inspiré globalement de StarCraft pour le alors Nexus un Games. petit peu pour le compendium, mais c'était surtout la base de l'inspiration, c'était un tournoi par équipe nationale. Pour moi, c'était Ouais, un comme le jeu en foot quoi. équipe. Et il y a toujours cette volonté aussi, de manière générale, dans l'industrie de l'e-sport, c'est d'être reconnu comme une discipline à part entière. Et quoi de mieux que de s'inspirer des modèles pour toucher un public plus large, avoir des compétitions qui se rapprochent de ce qu'ils voient à la télé, pour que ce soit pour le foot ou pour toutes les compétitions mondiales où c'est par équipe, par nation. Dans le sport, à part la Ligue des Champions, mais le championnat du monde, c'est pas Bayern de Munich contre Ajax ou contre l'OL, c'est l'équipe de France contre l'équipe d'Allemagne en finale. C'est des équipes nationales pour le championnat du monde. Donc nous, créateurs d'e-sport qui défendons cet écosystème-là, on veut faire des choses qui soient reconnues par le grand public. Bah, on s'inspire de ce qui se fait déjà dans l'industrie du sport, qui est, je le rappelle, beaucoup plus vieille Que l'e-sport. que l'industrie de l'e-sport et les Jeux Olympiques aussi, qui est un autre exemple de par nation. Ça remonte assez loin quand même. Les Ah bon. Grecs, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu de passif. Donc c'est un format qui fonctionne. On n'est pas plus intelligent que les autres. Donc ça coûte rien de s'en inspirer. Donc effectivement, Nexus Games, c'est la première fois que je mentionne là. Ce programme-là à Sam qui me dit c'est cool Fabien, mais on n'a pas le budget. Voilà. Il me dit ça fin 2016. Donc je dis ok, j'ai joué mes cartes, je remballe ma main, on verra plus tard. Et du coup, il y a une question dans le chat que je relève. Tu n'es pas du tout à l'origine des Heroes of the Dorm, donc le championnat universitaire américain, puisque celui-là, il a commencé dès 2015 en fait, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais il a commencé dès 2015. Alors j'en avais prévu d'en parler plus pour l'année 2017-2018 parce que ça a été un élément important dans l'obtention du deal avec Twitch, Heroes of the Dorm. Personnellement, le programme en lui-même, je suis pas fan du tout. Moi non plus. Je trouve que c'est trop centré américain. C'est pas voilà, le niveau de jeu est pas fou. Ça peut pas toucher une audience globale. Donc je suis vraiment pas fan. Par contre, tout l'intérêt business qu'il y a derrière et ce que ça a permis d'apporter, ça a été un énorme succès.
Voilà. Il faut juste, on en reparlera plus Ouais, tard, mais carrément. c'est vachement important dans tout ce qui ça a aidé Heroes eSport aussi, même si c'était pas vraiment de l'eSport. Les aficionados diront que c'est pas de l'eSport. C'est Si, bah Jojo si. et Si, c'est de l'e-sport. Jean-Jean qui jouent ensemble. Bah, t'as des joueurs qui sont devenus pros, Bah, qui sont. Bah, Dredd, je crois. Dredd, non, il a pas gagné. Non, c'est pas Dredd, c'est. Qui c'est qui a gagné, qui est devenu il y en pro a après? plusieurs. Il y a Croen, il me semble, Oui, qui a Croen, ouais, exact. gagné. Je crois tout simplement que Michael Udall a gagné aussi le Dorm, il me semble. De mémoire. Après, c'est pas vraiment une compétition que je suivais parce que ça ne m'intéressait pas des masses non plus. Mais oui, Mike Udall. Fan également a gagné Oui, exact, ouais. Udall. Croen, il me semble aussi qu'il avait fait le Dorm. Peut-être que je me trompe. Mon mauvais si c'est le cas. Mais Non, mais voilà, ça a permis de faire un peu. C'était avant l'Open Division, donc ça a permis quand même de faire entrer du sang dans le circuit. Mais c'est surtout l'intérêt, pas financier, mais business et la stratégie business qu'il y avait derrière. On en reviendra tout à l'heure, mais qui a vachement aidé. et on a un Français qui a gagné d'ailleurs le dernier Heroes of the Dorm. C'était Nesdeep, si je dis pas de bêtises. Ah, Qui ok. avait joué avec l'équipe québécoise. J'ai oublié le nom. Désolé. Désolé Désolé, j'ai oublié le nom de l'équipe. Alors du coup, BlizzCon, justement, BlizzCon 2016, victoire coréenne, encore une fois. Ah oui. Et cette fois, c'est une autre équipe qui avait échoué en demi-finale du Spring Split. C'était L5. Qui s'appelait Team X quelque chose, X je sais plus quoi, début 2016. Et finalement, ils battent Tempest, si je ne dis pas de bêtises. Et à noter une bonne... C'était Fnatic qui avait fait qui avait fait finale, je crois. Il me semble. Et du coup, le champion, ce qui était intéressant avec l'année 2016, c'est qu'en gros, le champion en titre à chaque fois était battu. Donc ça avait complètement renouvelé l'écosystème. Il y avait tout le temps, le champion était battu. Et c'était. Alors, à chaque fois, on avait les retours de la communauté sur le format. Que tout le monde disait que le format du MSB était supérieur à la BlizzCon. Ah, tu l'as déjà entendu de ma Et- bouche, hein, ça, en privé. Mais tout le monde chez Blizzard, chez eSport, répondra oui. Et même pour les autres franchises, faut savoir que d'avoir ces finales à la BlizzCon, c'était pas une option. C'était une décision de l'entreprise, c'est l'événement de l'année. On a nos annonces, on a tous nos joueurs, tous nos fans qui sont rassemblés au même endroit. Donc, notre e-sport. Donc toutes les compétitions, les finales se passeront à la BlizzCon. Et Mais- du coup, t'es obligé de. C'est des cartes qu'on te donne. Et là, tu peux pas dire au dealer, non mais j'en change deux. C'est tes cartes que tu as et on te dit, tu as 2 jours. La BlizzCon, C'est 2 jours. le Convention Center, Anaheim Convention Center, il est ouvert de telle heure à telle heure, sans extension possible. Donc, vous nous faites. Voilà, c'est votre framework, c'est votre tableau là, c'est vos limites qui sont tracées. Maintenant, vous nous faites rentrer des trucs dedans. Vous débrouillez. Et c'est ce qui probablement a joué. Je sais pas si c'est. On peut dire qu'il y a une corrélation, mais les finales de Mid-Season Brawl, et je viens de dire que je préférais Mid-Season Brawl, donc on pourrait se dire que je suis pas objectif, mais vraiment, les finales de Mid-Season Brawl, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Et ça commence, enfin, avant même Mid-Season Brawl, du coup, à GC Summer 2016, le Tempest MVP Black, je l'ai mis sur YouTube parce qu'il est incroyable ce match, il est toujours incroyable. Bon, j'anticipe, mais l'été d'après, c'est la 2017, il est fou. grande gloire de l'Europe à ce niveau-là, avec une finale 100% européenne. Et en 2018, on a probablement l'un des plus beaux BO de l'histoire d'Heroes of the Storm avec Dignitas. J'en ai des frissons, tu vois. Avec Dignitas contre Genji, donc les MVP Black qui sont devenus Genji, avec ce retournement de situation et une finale en BO7 qui se termine avec un 4-3 où ça se joue à rien du tout. Et on a fait. 3%. C'est le last cut, non, c'est le last cut de Genji qui finit, je crois. Oui, c'est Il possible. a pris le talent last cut ou final cut, je me souviens plus. Et il fait des dégâts une première fois en dashant et après il y a un retour de dégâts et c'est ça qui achève. Oui, parce qu'il meurt et ouais, c'est donc le retour. Sinon, la game était pillée quoi. Donc c'était le truc, ouais, tu pouvais pas.
Tu pouvais pas faire mieux. Je veux dire, en termes c'est le problème aussi de. C'est un peu ce qui arrive aussi chez League des fois, c'est que quand tu fais un rush Nexus comme ça, ou rush core, ou peu importe comme tu l'appelles, si tu te fais wipe, tu sais que la game elle est pillée en fin de game parce qu'à cause des timers de respawn. Et l'autre équipe, les casters, ils sont embêtés parce qu'ils doivent se retenir, de dire que c'est les champions jusqu'à ce que l'autre équipe fasse toute la map et aille péter l'autre corps. Et tu sais que c'est mort. Tout le monde sait que c'est mort, les fans, tout le monde sait que c'est fini. Mais tout le monde est obligé de se contenir le temps de voir le Nexus exploser. Et il y a eu des retournements. Il y a déjà eu des contre-retournements aussi, mais c'est vrai que c'était délicat. C'est assez rare. Mais voilà, c'est le seul. Enfin, c'est vraiment le truc en termes de show qui est un peu des fois embêtant pour les MOBA, c'est que quand tu te fais wipe alors qu'il reste pas grand chose, suivant la taille de la map, c'est super long d'aller dans la base adverse et de finir à ton tour. Voilà, ça casse un peu l'hype. C'était Fnatic qui était connu pour rater les call core à 1%, 2% généralement. C'était le Calaris Curse, c'est ça? C'était Calaris qui la malédiction de Calaris, je crois. Je sais pas, je sais plus, il y avait un truc autour de ça. Je regardais pas le live podcast, désolé. J'avais mon propre cast. C'est possible effectivement. Mais et donc du coup, ben voilà, format BlizzCon un peu réduit parce que un peu pas de flexibilité côté planning, on peut pas avoir accès au convention center le jour d'avant, donc on peut pas faire des finales sur 3 jours. Donc c'est pour ça qu'on part sur des éliminations simples, enfin single elimination, qui a pas de double bracket. Et la phase de poule, elle est un peu aussi, très punitive. Elle est un peu aussi faite en fonction de ça, parce que tu peux pas faire un BO2 Phoenix où tu as le top 2 qui part, vu qu'il n'y a pas de winner et de loser bracket, tu es obligé de faire une phase de groupe simple. Donc effectivement, pour le tournoi le plus important de l'année, avec le prize pool le plus important, ça embête un petit peu. Mais malheureusement, c'est des contraintes qu'on n'a jamais pu changer, qui ont changé à terme. Puisque maintenant les finales, je crois qu'en 2018, pas de bêtises, ou 2019, il y a déjà une franchise, je crois que c'est World of Warcraft qui n'a pas eu ses finales. Enfin, il y a une des franchises qui n'a pas eu ses finales à la BlizzCon, et ça a ouvert la voie pour tout le monde pour dire tout le monde s'est engouffré dans la brèche, et toutes les équipes e-sport ont fait des départements ont fait non mais nous aussi on veut plus être à la BlizzCon, merci. Alors que c'est dommage, que contraintes. Mais c'est embêtant pour le show, pour les gens qui vont à la BlizzCon, parce que c'est super, ils payent leurs billets, ils payent leur voyage, tout ça, et ça fait partie intégrante un peu de la culture de Blizzard. Mais on essaye de contenter deux mondes différents. Les viewers qui sont chez eux, qui veulent la meilleure compétition possible. Même les joueurs, et les gens qui sont sur place, qui ont payé $300 d'avion et $500 d'hôtel, parce que l'hôtel là-bas c'est la folie, et qui n'auront pas l'occasion de voir les finales en live. Il faut penser aux joueurs. J'ai pas de souvenir exact de BlizzCon, parce que souvent ça tombait pendant la Paris Games Week, donc ça m'est arrivé de... Je ne gagnais pas d'argent à l'époque, pas suffisamment pour en vivre, donc je faisais la Paris Games Week d'un point de vue professionnel. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas des grands souvenirs des finales de BlizzCon, mais il me semble qu'il y a rarement eu des finales très serrées. Au final, des finales qui étaient du 3-2 ou du 4-3. D'ailleurs il n'y a jamais eu de BO7 en finale BlizzCon, qui est probablement le meilleur format pour une finale, pour une grande finale en tout cas. Donc c'est vrai que c'est très punitif, des joueurs et des structures qui payent les transports pour envoyer des joueurs qui sortent en 2 matchs. Ils payent pas. Oui, ils payent pas, pardon. Mais je veux dire, dans tous les cas, ils doivent quand même. Juste, t'as raison. C'est juste, c'était à la charge de Blizzard, ce qu'on appelle travel and accommodation, donc l'hôtel, le transport, la nourriture. Mais même pour eux. Même pour eux, c'était quand même. Et généralement, les structures payaient quand même des journalistes, enfin pas des journalistes, mais des photographes ou autres pour accompagner les joueurs, le coach, etc. Non, bien sûr, oui. Et pour 2 matchs, c'est 2 BO3. Allez, merci d'être venu, à bientôt. Tu peux prendre ton billet demain, le premier vol, il n'y a pas de souci. C'est très très compliqué, donc forcément, c'est pas le format qui. Parce que tu parlais, vraiment, il faut rappeler aussi que même les joueurs et même les cadres de e-sport, etc., c'est pas du tout un format qui est intéressant pour eux aussi, quoi. Bien sûr, mais ça fait partie des contraintes. Toute personne qui a un travail sait qu'il y a des choses qu'on aime faire, d'autres qu'on n'aime pas faire, et des choses qui sont imposées qu'on n'a pas envie de faire. Et là, avoir ces finales à BlizzCon, c'était imposé. Donc imposé par qui, du coup? On l'a fait avec Mike Morhaime. C'est c'est Mike Morhaime, même s'il est au courant de l'intégrité de la compétition, tout ça, c'est des valeurs qu'il partage et compagnie.
Voilà, il y a trop d'enjeux, la BlizzCon est trop un investissement financier important pour que on laisse de la flexibilité pour que tout le monde puisse faire n'importe quoi. Parce que si tu, pareil, tu fais un précédent, si tu dis OK pour l'e-sport de pas être à la BlizzCon, il y a peut-être un autre département qui va dire bah moi finalement mon exposition d'art, j'ai pas envie de la faire à la BlizzCon, je la ferai à un autre moment. Et puis c'est une glissade quoi. Après il y a une équipe de dev qui dit non mais finalement j'ai pas trop de contenu cette année à montrer. Moi, j'aurais aucune annonce à la BlizzCon. Non, ça m'intéresse pas. J'aurais pas de PC non plus à dispo pour que les gens essayent. On n'y va pas. On va se concentrer. Tu vois, c'est un chemin, ça va très vite. La boîte de Pandore. C'est une pente super savonneuse. Donc, dès que tu fais une exception, ça peut devenir la règle. Et donc, pendant super longtemps, ça a été très très serré de ce côté-là. Et la BlizzCon est un trou noir. Pour Blizzard, ça aspire toutes les ressources, pas seulement financières. Humaine. Mais le nombre de personnes qui travaillent sur cet événement quasiment à temps plein pendant très longtemps, pendant plusieurs mois avant, c'est un investissement incroyable de l'entreprise qui est pas rationnel et pas pragmatique. C'est une chance. Alors, ces 2 dernières années, non, parce qu'il n'y en a pas eu, mais pendant des années, les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que c'est d'avoir un événement comme ça qui est unique à un développeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas se rattacher à un E3 ou à une autre. Quand on voit ce que font Nintendo, c'est des Nintendo Direct. Hein. Ça doit coûter $5000 tout et pour tout à faire un Nintendo Direct. Hein. D'aller chez le mec, chez le directeur du jeu pour faire un plan face cam chez lui sur fond vert, ça coûte pas très cher. C'est des trucs qui sont préenregistrés. Il n'y a pas de notion de live, pas d'équipe de production, rien. Quand on voit ce que produit Blizzard avec la BlizzCon pour sa communauté, c'est inégalé dans le gaming. Il y a personne d'autre qui fait ça. Et les gens, malheureusement, l'ont pris pour acquis. Et ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas. Il y a eu la BlizzCon Online, mais là, c'est plus en physique. Mais du coup, c'est une autre occasion de jeter une pierre à Blizzard. Dis donc, hein. Alors que si ça avait le montant que coûte la BlizzCon, ils se diraient ah oui, en fait ils prennent soin de nous parce que n'importe quelle boîte saine d'esprit ne ferait pas un événement comme ça. Et pire que ça, enfin 2 points parce qu'il y en a un qui va nous servir de transition aussi, mais le premier point c'est aussi beaucoup de gens en fait ont l'habitude des salons E3 etc où une boîte a choisi d'y aller parce qu'elle a quelque chose à dire, sinon elle n'y va pas. Alors que Blizzard, comme c'est un rendez-vous annuel, moi je l'ai beaucoup vu notamment parce que j'ai eu la chance d'être invité pour la BlizzCon 2019 où beaucoup de gens parfois sont en mode, il y a plein d'annonces en mode bref, pas terrible, c'est nul, il y a rien, etc. Genre chaque année, chaque BlizzCon va être différente. Parfois ça tombe sur les bancs créneaux et il y a des très grosses BlizzCon avec beaucoup d'annonces. Je pense probablement à la BlizzCon, alors je suis pas sûr, mais BlizzCon 2009 ou 2010 où il y a énormément de sorties. Il y a Diablo 3, Wings of Liberty qui sont dans les tableaux, etc. Typiquement, moi par exemple, j'ai eu de la chance, je suis tombé à une BlizzCon où il y a eu énormément de choses avec Diablo 4, Overwatch 2 d'annoncer, Shadowlands, une extension World of Warcraft. Donc il y a des BlizzCon de creux, on va dire, des très grosses BlizzCon, des BlizzCon où il y a beaucoup de choses à annoncer, et les BlizzCon de creux parce que oui, un jeu vidéo ça se développe pas en un an en fait. Hein. On est habitué parfois avec certaines franchises, un jeu par année, mais souvent en fait c'est plus un reskin. Véritablement qu'autre chose. Un véritable jeu, ça met beaucoup de temps de développement. Donc voilà. C'est bien que tu en parles parce qu'on peut prendre l'exemple d'Activision et de Call of Duty. Pour rester dans le giron, donc Call of Duty qui a un titre par an. Il faut savoir qu'il y a 3 équipes de développement différentes qui travaillent sur Call of Duty. Donc en fait, une équipe de développement sort un jeu tous les 3 ans. Il y a une rotation qui est faite. Avec Infinity Ward, c'est pas les mêmes personnes qui gèrent etc. chaque Call of Duty, voilà. Donc et en plus, c'est pas forcément connu du public. Enfin, il y en a, les initiés le savent, mais voilà. Donc eux ne sortent pas un jeu par an. Peut-être FIFA est peut-être l'exception. FIFA, ils ont vraiment. Il y a Assassin's Creed aussi, je crois. Il me semble mais c'est probablement aussi. Tous les ans. Pendant un moment, ça a été tous les ans, hein, Assassin's Creed. Hein. Peut-être que maintenant ils se sont calmés, mais à une époque, c'était tous les ans. Il y a eu une période. Je me fais mentir. Mais plus maintenant, ça c'est sûr. Mais il y a eu une période où le format était énervé. Tu sais, la période où il y a eu Assassin's Creed Black Flag, Into Rogue, Into... cette période-là, il y avait beaucoup de choses. Mais, et autre point aussi, pour Call of Duty, c'est pas pour cracher sur Call of Duty, hein, mais on va dire que c'est les mêmes... Il n'y a pas de changement de moteur graphique, on va dire. En tout cas, à une période, je connais moins récemment, mais
c'était globalement le même moteur graphique et il y en a un il va se passer à la Deuxième Guerre mondiale, l'autre qui va se passer dans le futur, l'autre qui va se passer dans le présent, etc. Et du coup, t'as globalement, tu sais, avec Black Ops, l'époque où il y avait Call of Duty Modern Warfare 2, Black Ops qui sort après, Black Ops c'est plus guerre froide, l'autre était plus... Mais au final, graphiquement, c'était quasiment le même jeu. Donc t'es pas sur un moteur graphique d'évolution entre Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, où ça n'a rien à voir, ou StarCraft 1 et StarCraft 2. C'est un moteur différent, effectivement. Mais c'est pas étonnant, voilà, on me dit dans le chat qu'il y avait aussi plusieurs studios pour Assassin's Creed. C'est bien sûr, c'est pas étonnant. Ce que je veux dire par là, c'est que les Assassin's Creed, c'est pareil, c'était le même moteur tu sortais un jeu par an avec plusieurs studios et ça m'étonne pas qu'Ubisoft avait aussi plusieurs studios pour pouvoir avoir un rythme aussi soutenu en termes de sortie. Voilà, mais c'est parce que du coup, c'est pour rajouter de l'eau dans le moulin pour dire que c'est difficilement comparable, surtout même pour les franchises qui sont annuelles. Il y a plusieurs studios différents qui travaillent dessus, quoi. C'est pas un seul studio, une seule équipe. Où là, c'est pas vrai pour Blizzard. C'est-à-dire que l'équipe de Diablo. Enfin, jusque pendant très longtemps, c'est l'équipe de Diablo 2 qui avait travaillé sur Diablo 1 et pareil, Diablo 3, c'est l'équipe qui avait bossé sur Diablo 2. C'est les mêmes personnes. Il y a eu peut-être des petits mouvements en interne, mais 95% c'est les mêmes personnes, quoi. Blizzard North. Non, mais voilà, tu as raison. C'est un modèle qui est peut-être différent d'autres publishers à ce niveau-là. Je m'y connais pas assez pour me prononcer. Et on parle de développeurs, parce que par exemple, tout ce qui est scénariste, par exemple, moi qui bosse beaucoup sur des vidéos sur l'histoire, etc. Chris Metzen, par exemple, lui, il n'est pas associé à une seule licence. Il bossait sur tous. Mais par contre, il y avait des scénaristes qui étaient, eux, consacrés à une seule licence avec qui Metzen bossait. Et du coup, il devait beaucoup déléguer pour ce genre de changement. Voilà, c'était pour le petit rappel. On parle surtout de l'équipe de dev, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment modéliser la 3D, etc. etc. Là, c'est vraiment eux, ils sont spécialisés. C'est pareil, hein, le marketing, ils n'ont pas un mec qui s'occupe que d'une seule licence, généralement. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais... Non. Et voilà, on fait des économies d'échelle à ce niveau-là. Non, mais il n'y a pas assez de... Enfin, ça dépend. Oui et non. Il y a certaines fonctions qui sont mutualisées, ressources humaines, département légal. Il y a même dans certains cas, certains départements informatiques, enfin l'IT, le support cinématique, je crois déjà généralisé, le support client, contrôle qualité, c'est mutualisé. Mais ça va dépendre aussi de l'activité de la franchise. Voilà, Hearthstone qui a une extension de tous les 3 mois, ça requiert des ressources qui sont dédiées parce que voilà, ça justifie qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça à plein temps. StarCraft c'est un peu moins. StarCraft 2, il n'y a plus besoin de gens à temps plein dessus, quoi. C'est un patch note de temps en temps avec des nouvelles maps pour le ladder et c'est à peu près tout, quoi. Donc il n'y a pas de nécessité d'avoir des ressources à temps plein là-dessus. Alors on en parlera de StarCraft, mais beaucoup plus tard dans la soirée. Du coup, justement, ma transition par rapport à la BlizzCon et l'activité qui en suit, c'est tu disais justement c'était un trou noir à la fois d'argent, mais aussi humain, on va dire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit, en tout cas personnellement avec mon expérience sur Heroes, on le voit généralement juste après la BlizzCon et en début d'année. Généralement, c'est un vide de contenu que les joueurs souvent critiquent en mode il y a rien, je me rappelle moi de bugs, je crois d'ailleurs que c'est même cette année là, le 2016, mais je suis pas sûr, le fameux bug Raynor, je sais pas si t'en avais entendu parler, avec l'Hyperion. Tu sais, Raynor lançait l'Hyperion et il activait tous les talents d'auto-attaque de Raynor et du coup il y avait une synergie d'abus de ce bug avec Rehgar qui mettait la Bloodlust pour que ça tape encore plus vite, avec Thrall-Séisme pour ralentir et du coup l'Hyperion. Et c'était une période qui était horrible parce que t'étais obligé de bannir certains personnages parce que tout le monde abusait de ce bug et on se disait mais Blizzard qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, ils ont toujours pas. Et c'est généralement la grosse période de congé en fait pour Blizzard parce que leur âme a été aspirée par la BlizzCon et du coup c'était une grosse période de congé. Donc peut-être que c'était aussi pour toi. C'est exactement ça, et à savoir aussi que à BlizzCon tout le monde est obligé d'avoir une rotation de travail à la BlizzCon. Parce qu'on avait une shift donc de 8 heures, c'est obligatoire pour tous les employés, même les grands. Campus, et ça même les peut-être pas Chris Metzen parce qu'il intervenait sur scène, mais j'ai mangé son nom, l'ancien exécutif producteur de StarCraft, celui avec les cheveux longs là, zut. Chris Sigati.
qui s'est retrouvé à être, ça va vous faire marrer, mais responsable café pour le boost Hearthstone. Moi j'ai halluciné quand j'étais là-bas. Voilà, le mec était responsable de toute l'équipe Team One, donc Heroes StarCraft 2, et son boulot pendant les 10 heures à la BlizzCon, c'était d'apporter des rafraîchissements au staff qui était sur le Booster Stone, donc ceux qui accueillent les joueurs, qui les amènent sur un poste, le mec qui est derrière le bar là, qui fait l'animation, tout ça, lui, il était responsable d'amener de décollation. Mais voilà. moi, Donc il n'y a pas de niveau à la BlizzCon, c'est un événement, je le rappelle, qui est au service de la communauté. C'est pour la communauté qu'il est fait. Et c'est là que tu vois vraiment la puissance de Blizzard et l'esprit Blizzard on est orienté joueur. C'est que voilà, un vice-président, parce qu'il a le titre de vice-président, il a le titre de vice-président, il apporte des cafés. Voilà, tu n'es personne. J'imagine un mec qui est nerveux, tu vois, qui dit c'est un jeu de merde, il pourrait insulter Chris Cati comme ça, mais c'est de la merde ce que vous faites. Tu pourrais tomber là-dessus sur un vice-président. Mais moi voilà. j'ai halluciné parce que justement la BlizzCon 2019, je parle de mon expérience, donc c'est plus tard pour la soirée, mais BlizzCon 2019, il y a quelqu'un qui a le t-shirt bleu Blizzard qui m'installe, tu sais, sur l'ordi, je dois présenter des swings, j'ai 1 heure de session où je dois jouer des swings, etc., qui sont sur YouTube d'ailleurs. Et le mec qui est derrière moi, qui s'occupe de voir si ma caméra... Moi je me dis que c'est un mec de la technique, probablement. En fait c'était un des devs d'Heroes qui était là. Mais le mec s'occupait que de la technique, donc je me suis dit bah c'est un technicien. Et ensuite je lui parle et tout, il me fait ah non mais moi j'ai bossé sur lui et tout, je suis dev et tout. Et ensuite tu vas sur le salon, là il y a les joueurs qui peuvent tester le jeu et tu voyais comment il s'appelle bah il y avait tous les grands de chez Blizzard pour Heroes, en tout cas tous les je suis désolé, j'ai perdu le nom. J'ai perdu les noms, mais il y avait tout le monde en fait. Il y avait tout le monde et ils étaient tous avec leur petit t-shirt. Et t'as les gens qui font est-ce que je peux jouer, etc. J'ai un problème technique là, ça marche pas la souris. Et tu voyais le mec il arrive et il débranche la câble et tout. Et t'es en mode c'est incroyable. Et tu fais putain, mais en fait, oui, c'est des très très gros. Bah pareil, par exemple, Wyatt Cheng qui est le directeur de Diablo Immortal, tu le vois avec son petit t-shirt qui dit bah allez-y, vous pouvez vous installer, etc. Enfin, genre c'est assez impressionnant quoi. Quand tu les connais pas, bah tu te dis pff. Et en fait quand t'es devant et que tu fais les calculs, tu te dis attends mais lui je l'ai déjà vu quelque part. Tu renseignes et tout, tu fais ah mais oui c'est le directeur en fait. c'est assez étonnant, ouais. C'est très bizarre. C'est bien, tu vois, pour l'humilité et tout, pour faire ça, tu peux des fois dire les développeurs sont dans leur tour d'ivoire, ils sont pas connectés aux joueurs, ils se rendent pas compte. Bah là, ils ont. Ils les prennent quand en t'es pleine dans tête, le playtest, quand t'es à la BlizzCon et que les gens jouent au jeu et que tu vois leur retour en live, tu connais les joueurs, ils sont assez directs. Le mec, il aime pas, il va le dire. Donc le dev, il se prend le feedback dans la tête, il fait ah d'accord, donc en fait c'est du caca. Bon bah on va changer tout ça. C'est des caradocs qui arrivent, c'est de la merde. C'est de la merde. Bah peut-être t'imagines, il faut les sortir en civière les mecs, hein, les devs, quand c'est vraiment de la merde, quand un mauvais retour. Le War to Reforge, ça devait être ça. Ils tournent de l'œil, hein, ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'ils étaient trop bons et en fait tout le monde déteste mon truc. Non mais c'est bien, et puis c'est aussi il y a cette volonté aussi en interne, par exemple un truc tout bête, mais quand on a un problème sur notre compte en tant qu'employé Blizzard, donc en tant qu'employé Blizzard, pour établir peut-être pas la vérité, mais on n'a pas tout débloqué. On paye comme les autres. Alors on a une allocation, on a de la Battle.net Balance qui nous est offerte par le comité d'entreprise et un petit montant aussi qui est offert par la boîte chaque année. Mais ça permet même pas de couvrir une extension d'Hearthstone. C'est-à-dire que quelqu'un qui dépense toute sa Battle.net Balance, je crois, il peut, en n'ayant pas de chance du tout, il aura pile poil toutes les cartes d'une extension d'Hearthstone. Donc ça représente pas des milliers d'euros chaque année qui sont fournis. Donc si on a un problème avec une clé qui marche pas, ou peu importe, un problème in-game, un bug, quand on fait une demande, on passe par la voie d'un joueur classique. Il n'y a pas de raccourci parce qu'on est employé Blizzard où notre ticket il est traité comme n'importe quel autre ticket. Alors je précise, joueur classique n'est pas World of Warcraft classique. Joueur classique, oui, pardon, joueur. Non, mais non, c'est moi qui veux faire une blague. T'as raison. Donc, on est considéré comme un joueur lambda et ça a un double effet, c'est ça apprend l'humilité pour les employés. On n'est pas au-dessus des joueurs, on est un joueur comme les autres. Et aussi pour le support client, c'est se dire à n'importe quel moment, tu vois, je pourrais avoir un VP qui me fait un ticket et si je traite mes joueurs comme
comme de la merde, et ben potentiellement je suis en train de traiter comme de la merde un VP. Parce que tu sais pas que tu es en train de régler le problème d'un VP. Voilà, donc ça permet de maintenir tout le monde à un certain degré de professionnalisme et d'humilité, certes on est des employés Blizzard, mais on est des joueurs comme les autres. Ok. Alors, bah justement, ce que je te propose, Fabien, c'est que bah là, on a, sauf si tu veux rajouter quelque chose, je pense on a bouclé l'année 2016. Comme vous le voyez, le programme, il reste encore beaucoup de choses. Hein. Vous mentez pas quand on est capable de rester pendant très longtemps. Donc, je pense qu'on va faire une petite pause, histoire de s'hydrater un petit peu et de revenir en pleine forme pour l'année 2017 qui risque d'être très chargée. Beaucoup de choses à dire sur l'année 2017, même si on a commencé un petit peu avec justement la préparation de l'année 2017 et des HGC. Donc, on va se faire une petite pause. On se retrouve juste après pour la suite. Donc, année 2017, hein, comme vous voyez, année 2017, année 2018, la fin des AGC, la fin Blizzard, place d'Activision dans l'entreprise, les controverses, futur de Blizzard et les questions-réponses. Donc voilà, partez pas, on revient très rapidement. À tout de suite. À tout de suite.
Et on est de retour, on va pouvoir continuer un petit peu sur notre lancée. On avait commencé on a conclu même l'année 2016 avec cette grosse période un peu de creux qui est l'après BlizzCon. C'est vrai qu'on a pas mal entamé 2017 au final, parce que c'est vrai qu'on s'est dit juste après, putain on a quand même on a pris 3 heures quand même. Donc au final c'est vrai que 2017 tu l'as bien entamé avec la préparation du projet, à savoir l'arrivée des HGC avec vraiment la ligue complète. Donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur le début d'année 2017 et l'établissement de la ligue tout simplement, Fabien. Alors, la blague encore, fin 2017, vers 19h, 19h30, Sam, donc Fin 2016 du coup. e-sport global. Pardon ? T'as dit fin 2017. Fin 2016, ouais, me contacte et me dit ouais Fabien, on va faire un player summit pour le SGC. Donc avant il y avait eu toutes les équipes qui avaient eu un slot d'office. Il y avait eu les qualifications. Donc un sommet pour les joueurs, simplement. Pour les joueurs, voilà. Et il y avait eu cette... encore une fois, voilà, pour donner les détails complets, on se dit, ok, on va être une ligue en ligne, mais en finale, on n'a pas de contenu avec les joueurs. On n'a pas d'interview, on n'a pas de photo officielle. On n'a rien, quoi. La seule, c'est une des possibilités, ça serait qu'ils aient tous une webcam et qu'ils nous fassent un screenshot de leur tête, tout ça, ou qu'on fasse des interviews Skype, mais la qualité va pas être très bonne. Donc très tôt, il est pris la décision, et il reste un peu de budget sur 2016, de se dire, on va ramener tous les joueurs au même endroit, on va faire des interviews avec eux pour parler de la ligue, comment ils sentent leur équipe, tout ça, faire des photos officielles d'équipe, leur fournir du merch SGC, donc les fameux hoodies, les bouteilles, tout ça, fournir le sac à dos, voilà, aussi la gourde, voilà, tout fournir pour essayer d'établir vraiment SGC comme une marque. Donc on se dit ok, ça sera tout début janvier, on amène tout le monde, et là donc mon Sam me dit Fabien, tu vas représenter 8 équipes, tu représentes une région majeure, ce serait bien que tu viennes. Donc je viens de passer 9 semaines aux US et je rentre et il me dit faut que revenir. tu retournes. Donc je vais voir mon manager qui fait ok. Il va voir mon directeur et donc le directeur, son chef au-dessus, et mon directeur c'est une blague. C'est une blague. Non, pour de vrai. Donc mon chef bataille et au final je suis autorisé à repartir aux US. Donc je repars, là je repars pour 3 jours, c'est même pas le temps de se recaler avec le décalage horaire, tu morfles les 3 jours, tu es juste pour souffrir, quoi. C'est juste le plaisir maso. Donc on y va, donc on fait tout le système d'interview, ça me permet aussi moi de rencontrer, de passer pas mal de temps avec le producteur des SGC aussi, donc celui qui va être responsable du show, donc il s'appelle Josh Shoei. Qui venait lui du MMA, il faisait du combat avant. Il avait. C'est pour ça qu'il a rejoint Blizzard du coup. Disciplines différentes. Enfin voilà, c'est du combat virtuel, hein, sur des champs de bataille avec des héros, mais voilà, il venait d'un background complètement différent. Fan de Blizzard et fan de Heroes of the Storm. Et une chance, quoi, parce que toi c'est quelque chose d'avoir des gens qui viennent de cette industrie. Une industrie aussi établie que la MMA aux États-Unis, tout ça, c'est quasiment impossible, quoi. Là, on a eu une chance de l'avoir à un prix décent, un mec passionné qui connaît le jeu, qui connaît le produit, donc qui va savoir le mettre en avant. Et du coup, ça a été super cool parce qu'on a pu échanger sur beaucoup de choses, et il a une énorme connaissance de tout ce qui est la production de broadcast, donc j'ai beaucoup appris grâce à lui. Et donc, je vois comment il travaille, comment est-ce qu'il fait toutes ces interviews, le traitement, le post-traitement, tout ça, les angles, les questions, donc comment c'est préparé, que c'est vachement millimétré et tout. Puis c'est quelqu'un, il était responsable donc de tout. Mais il était vraiment main dans le cambouis, quoi. Il se baladait avec son iPad, il vérifiait tout, mais pas tout dans le sens où c'était chiant pour tous ces gens. Il voulait juste s'assurer qu'on ait le meilleur rendu possible, les meilleures interviews possibles. Donc il était vraiment 100% orienté produit, et on veut en tirer le maximum de ça. On a aussi une première intervention dans ce mythe d'un coach relation presse. Qui explique un peu aux joueurs ce que c'est d'être dans une ligue, de la défendre, de faire attention à ce qu'on dit, oui. d'essayer de faire des interviews,
Parce que c'était grosso modo le message, c'était le succès du SGC, c'est votre SGC, c'est votre C'est succès votre aussi. succès, Quoi. oui, oui, bien sûr. Les deux sont ensemble. Sont liés. Si la ligue grossit, vous allez en profiter aussi. Vous êtes partie prenante maintenant de la réussite du programme. Donc du coup, c'est quelque chose aussi, voilà, qui était important. Qui n'a pas forcément été très respecté la première année. On a eu pas mal de soucis. Je vais pas revenir dessus parce qu'il n'y a pas de name shaming, mais voilà, il y a eu des attitudes de joueurs, de la toxicité. On a dû faire bannir des gens, on a dû mettre des amendes. Voilà, on a eu des comportements qui n'étaient pas alignés avec l'esprit de la ligue. Du SGC, et du coup c'était bien parce que je l'avais prévu dans le rule set, donc dès qu'il y avait un écart, hop, c'était une amende dans la tête. Donc et puis c'était progressif, j'avais fait un système un peu progressif, un peu de récidive. Un système de points. Si tu te ramuses, à chaque fois c'est multiplié par 2 ou par 3, et puis à un moment l'intégralité de ton salaire passe dans les amendes. Donc c'était pas forcément intéressant pour les joueurs de continuer sur la récidive. Donc voilà, c'était on fait ce petit summit là, je rentre, et puis après t'as le premier jour quoi. Le premier jour où on lance les SGC, ça commence par les SGC EU parce qu'on était en première partie de journée, parce que c'était du coup, faut imaginer, c'était la même équipe de production qui faisait SGC EU et NA. C'était pour ceux qui suivaient les deux, ils ont remarqué que c'était le même set. On changeait juste les casters. Et non des équipes derrière, mais c'était. Et c'était aux États-Unis C'était aux États-Unis, ouais, c'était dans le studio Burbank. Et du coup, faut imaginer que c'est la même équipe de production par contre, qui sont derrière. Donc en fait, c'est les gens qui se tapent 2 journées back to back, IUNA, avec un observateur qui est en solo. C'était 3 donc jours. Le mec. C'était vendredi, samedi, dimanche. Pardon. C'était vendredi, samedi, dimanche, non Ouais. Pendant les samedis, dimanches, et il y avait tous les jours, comme dans tous les broadcasts, on s'est jamais vu, mais il y a toujours les jours des répétitions, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Donc en fait, tous mes collègues US qui travaillaient sur le broadcast le week-end se levaient le vendredi, samedi, dimanche à 6h du mat, pour qu'à 18h heure française, il y ait le premier match qui commence de SGC EU. Voilà. Donc ça a été un investissement de la part de certains qui a été monumental en termes d'heures, parce qu'ils ont fait des journées de fou, 3 jours par semaine. Alors ils avaient leur week-end, ils étaient off le mardi, mercredi, ah oui, le lundi, mardi, mais ça, c'est pas pour autant que ça a enlevé leur responsabilité qu'ils avaient à côté. C'était en supplément, donc ça veut dire qu'il leur restait le mercredi, jeudi pour régler les trucs un peu importants, les trucs un peu globaux. Donc nous, les régions, on était là un peu en soutien, on essayait mais il y a des choses qui sont les relations avec les devs. Étant sur le même campus, c'était à eux de gérer ça. Il y avait des choses, voilà, logistiquement, c'était plus simple que ce soit eux qui soient dessus. Mais voilà, il y a certaines personnes qui ont été pas affectées, hein, mais qui ont vraiment investi beaucoup dans le programme, et qui n'en auront jamais les lauriers. Et c'est un peu pour tous ceux qui veulent travailler dans l'e-sport dans le chat. Le métier d'e-sport, travailler dans l'e-sport, 95% des gens qui travaillent dans l'e-sport, c'est un métier de l'ombre. Vous n'aurez jamais de reconnaissance de quelqu'un. Vous aurez votre propre reconnaissance et votre propre auto-gratification. Ouais, c'est cool ce que j'ai fait. Mais à part les talents, les casters et les joueurs, il y a très peu de gens qui profitent de bons retours, que ce soit de la communauté, même les joueurs. Hein. C'est extrêmement rare les retours positifs que j'ai eu des joueurs. On s'y habitue. Mais les joueurs, ils viennent souvent me voir quand il y a un truc qui va pas. Ils viennent pas me dire super, merci pour le prize pool ou merci pour l'organisation. C'est plus il y a un bug, ou ah là là, ma chaise elle est 3 cm trop haute, hein, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc c'est plus ce genre de remarques là que des remerciements. Donc voilà, donc, tous ceux qui sont intéressés par la carrière d'e-sport, ne le faites pas dans l'espoir de devenir famous, ça ne sera pas le cas. Oui, et puis c'est beaucoup de sacrifices. Dans l'ombre. Faut prendre conscience aussi que les jours les plus intéressants, c'est les jours les plus intéressants pour l'audience, pas pour vous. Du coup, les week-ends, bye bye, etc. Voilà. Quoi, c'est... Pour ceux il y en a qui avaient des familles, donc c'est aussi mettre de côté sa vie de famille, parce que peut-être que le conjoint ou la conjointe a une vie normale et un travail normal entre guillemets, donc du lundi au vendredi, et que du coup ça coupe 2 jours en commun. Donc c'est vraiment, on le faisait en rigolant, mais le hashtag passion quoi.
L'e-sport, c'est un investissement, c'est pas compter ses heures, c'est pas avoir de retour, de gratification. C'est des choses qu'il faut accepter quand on rejoint cette industrie, mais ça fait partie du package. Voilà, il faut l'accepter. Euh, donc les premiers jours, la semaine avant le lancement, je tenais plus en place. Moi, c'était vraiment un truc, se dire on va avoir une ligue toutes les semaines avec des matchs allés, des matchs retour. Des trucs de fou, enfin voilà, c'était vraiment avoir les tournois offline, j'étais vraiment super excité, une pile électrique et du coup les premiers jours, le vraiment premier jour, les quelques premiers plans, on sent le stress, tu vois, Ouais, que ce soit côté des caméramans, que ce soit côté des talents, c'est normal. Mais c'est vrai que le show, quand tu le vois, il est propre quoi. Dès le début, c'est les assets sont là, on a refait donc tous les assets graphiques, tout a été fait, donc j'en utilise d'ailleurs. du boulot des 9 semaines en amont. Voilà, on l'a en dessous de nous, mais tout a été validé en amont. On a fait tout le travail sur la musique, sur l'intro qui est pas mal, même l'intro de l'année d'après est super aussi, celle qui est un peu dans les cieux là avec les étoiles. C'est vraiment super travaillé. Voilà, c'est un produit qui est super bon et ce qui est beau, c'est ce que Josh apportait aussi. C'est que lui, il était aussi responsable pour la MMA tout ce qu'on appelle BTS, donc behind the scene, tout ce qui se fait hors broadcast officiel. Donc c'est son bébé AGC Oracle. Par exemple, le SGC super, ça c'était les reportages des joueurs. Alors moi, c'est une des grosses déceptions, c'est que ça n'a pas eu plus de succès que ça, parce que c'est vraiment des trucs qui sont super cool. Même pour nous en tant que caster. Comment ils interagissent entre eux, comment ils blaguent. C'est typiquement le genre de truc maintenant, le type de contenu ces dernières années qui cartonne, tu vois. Que ce soit chez les influenceurs ou le truc de manière générale, tout ce qui est hors scène, qui est non scripté, quoi, qui est vraiment la vraie vie. Et malheureusement, ça n'a pas appris pour Heroes. C'était un peu inspiré, je sais pas si c'était inspiré parce que c'est le MMA faisait depuis des années, mais League le fait aussi. League l'a fait pendant un moment. Mais de plus en plus en avant la parole des joueurs. TSM, tu les voyais dans la gaming house, comment ils vivent au quotidien. Le vocal, in-game. Ce que c'est d'aller au studio, les victoires, les défaites, tout ça. Donc vraiment voir l'humain derrière le joueur, quoi. Et s'attacher à l'humain derrière le joueur. Et ça, et JC Oracle, c'était super de ce côté-là, quoi. Même de l'autre côté, pour nous, c'était génial parce que on n'avait pas forcément cette proximité avec les joueurs. C'est d'ailleurs un truc avec lequel j'arrêtais pas de t'embêter. C'était, on espérait nous en tant que commentateurs pouvoir non américains, non internationaux, pouvoir voir les joueurs, pouvoir rencontrer les joueurs, leur parler, comprendre un petit peu pourquoi tel choix, etc. Et c'est vrai que l'Oracle, donc cette espèce d'interview, cette espèce j'ai presque envie de dire de making of en fait, cette espèce de reportage sur les joueurs, l'environnement, où ils sont, etc. Moi par exemple je me rappellerai toujours de l'Eastern Clash où beaucoup de gens disaient le niveau chinois pas terrible à côté du niveau coréen, etc. Et c'est vrai que quand t'es loin, tu sais pas trop ce qui se passe. Et au final nous on avait l'information, les Coréens en interview qui rappelaient toujours qu'en fait la plupart des strats qui sortaient le week-end c'était des strats qu'ils avaient appris des Chinois en fait. Et du coup le jour J t'avais l'impression qu'il y avait une domination à outrance des Coréens, mais en fait c'était plus une adaptation qui avait été exceptionnelle de la part des Coréens en prenant en fait un petit peu ce que faisaient les Chinois et le retravailler pour pouvoir justement les battre et réutiliser leurs propres armes. Donc c'était super intéressant et c'est vrai que moi je m'en rappelle, et même l'Oracle avec Fnatic qui gagne les championnats du monde, j'anticipe, mais celui où ils font les Backstreet Boys là où ils ont leur clip et tout, c'est juste génial, c'était génialissime. Et celui avec Sonic aussi, au Western Clash où c'est mince, je sais plus son nom, joueur de Fnatic qui se sent pas bien, qui déclare forfait, du coup ils font terrir Sonic en urgence la veille. Sonic the Beast. Il a jamais fait un tournoi et il se retrouve avec l'équipe et on a la chance d'avoir le caméraman des JC Oracle qui le voit arriver pour la première fois. Il descend du bus, c'est pas scripté, il le voit, il descend du bus, c'est ses premières actions. Il fait la première fois qu'il fait son maquillage, tout ça, la première fois qu'il interagit avec les joueurs et puis ils vont jusqu'en finale, je crois, de mémoire. Ils perdent en finale, mais ils vont jusqu'en finale. C'est un run de fou. Et ils vont super loin et il carry des games, il fait des trucs de fou et d'avoir la chance d'avoir un scénario comme ça, c'est le scénario rêvé quoi, d'avoir un outsider qui débarque, qui fait partie de l'équipe et qui arrive quand même à apporter quelque chose de positif à l'équipe et tu suis toute l'avancée dans le tournoi. C'était vraiment un programme que j'ai adoré
Et je remercie jamais assez Josh pour l'avoir fait parce que c'est vraiment un truc vraiment cool. Et c'était en 2018, je crois. 2017, je suis pas sûr qu'il y en avait. En tout cas, c'était effectivement. Je crois que c'est ça et c'est Quack. Ouais, Et c'est Quack Mix, l'a c'est mis dans ça. le chat, Bien oui, vu, c'est bien Quack. vu. Très bien vu. Quack qui était malade, ouais. Quack Mix, ouais. Alors. Mais ouais, ouais, ils sont pas jusqu'en finale, mais effectivement, mais voilà, je me souviens qu'ils étaient allés assez loin. Alors qu'on s'attendait, tu vois, nous, Bah oui, la veille, on se passe pas les disait, groupes bon, presque. l'autre il va Ouais. débarquer, il n'y a aucune synergie d'équipe, ça va être un carnage, quoi. Et on se fait rouler dessus au rouleau compresseur, ça va être des crêpes, les mecs. Et en fait, non, ils s'en sortent plutôt bien, donc c'était. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont autres, tu vois, qui sont un peu en satellite. Il y avait le SJ6 minutes aussi, où tu avais les devs qui présentaient, donc au début c'était. Mince, la voix qui fait I'll see you in the Nexus. Mince, j'ai mangé son nom aussi. Je suis pas bon avec les noms c'est ce pas soir. Brian, c'est pas. C'est. Kevin, c'est Kevin. Oui, Kevin, exact. Kevin, ouais. Et ensuite, c'était Lana, qui était animatrice. Qui travaille chez Riot maintenant. Ouais, qui maintenant est chez Riot, senior animateur chez Riot, qui est resté dans l'univers du MOBA, du coup. Mais qui présentait aussi le G6 minutes, qui était un récap, du coup. Je savais même pas que c'était elle. C'était du coup ça a été push aussi par Josh, ce truc là, pour avoir un petit condensé pour les gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les matchs, qu'ils aient un petit récap de ce qui s'est passé. Ça permettait aussi de mettre à jour, de parler peut-être des nouveautés ou de changements de programme ou autre. Enfin, c'était vraiment il y avait des très bonnes idées C'était sur super, du contenu, donc ce qu'on appelle shoulder content, donc c'est du contenu d'épaule, traduction bâtarde, mais ça veut dire du contenu additionnel. Ouais, C'est pas contenu le pour produit épauler principal, en fait. mais c'est du contenu additionnel sur le côté, et c'est vraiment, ça a été la force de frappe qu'a ramené Josh avec toutes les idées qu'il avait de par son passé en MMA. Et il travaille toujours chez Blizzard, ce monsieur, ou pas du tout? Non, il est parti à la fin du SGC. D'accord. Du coup, il était dans l'équipe broadcast. Je pense qu'il aurait pu repartir sur une autre franchise, mais vraiment attaché à. Il a fait un peu de Hearthstone. BlizzCon 2019, c'est lui qui a fait le show pour Hearthstone. D'accord. Mais voilà, après, c'est vrai que je l'ai pas eu quand en extérieur, il est parti, quoi, en externe. donc je ne connaîtrai pas les raisons de son départ, mais en tout cas, il a fait un petit peu d'autres choses à côté, mais après, effectivement, il a quitté l'entreprise. D'accord. Et du coup, 2019, c'était en externe. C'était en. Non, il était encore Ah, il employé. était encore chez Blizzard. Ok. Il est resté un an du coup après la Je pense qu'il a fermeture. repris. Voilà, il était dans l'équipe broadcast. Il n'était pas rattaché, il n'était pas employé du département e-sport. Il était vraiment dans l'équipe broadcast, donc qui s'occupe de toutes les diffusions. Ok. Voilà. Alors du coup pour 2017, donc comme on l'a dit, il y avait le Summit, le début de la ligue. Voilà. Donc je l'ai déjà mentionné, mais ça a été aussi un travail avec Josh. C'était notamment lui qui était qui était l'honneur, donc le propriétaire des assets graphiques. Donc c'est avec lui que pardonnez-moi l'expression, mais je me suis crêpé le chignon pour récupérer les assets et pouvoir les envoyer et au language stream et aussi aux équipes de production en amont pour qu'ils aient le temps pour les événements offline. Parce que ça va paraître peut-être idiot, mais il y a un coût exorbitant sur un pack d'assets graphiques comme celui-ci, avec les animations, tout ça, les transitions. Oui, c'est un coût énorme que Blizzard a payé. Et quand on envoie les assets graphiques, on envoie tout. C'est-à-dire que la personne derrière, elle peut s'en servir pour autre chose. Donc voilà, il y avait cette peur de Josh de dire mais est-ce qu'on fait vraiment confiance. Donc il y a eu un travail de pédagogie de oui, t'inquiète pas, les petits streams, ils vont pas partir avec les assets, on va faire n'importe quoi avec, ne t'inquiète pas, ça sera dans le cadre du SGC seulement. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir ces assets-là, et la volonté que j'avais de les fournir à tous les streams, c'était d'avoir une cohérence. Et que, grosso modo, la qualité du broadcast et la qualité du show, elles soient la même, peu importe la langue dans laquelle vous regardez le SGC. J'ai peut-être utilisé l'introduction pour la Nexus Cup, mais c'est... Ça va, c'était un truc bizarre. C'est autorisé, c'est bonne guerre. Mais voilà, c'était vraiment cette idée de cohérence, d'homogénéité, qu'on ait une qualité de produit équivalente,
Et il y avait aussi une idée derrière la tête, mais ça on en viendra dans un second temps pour l'année 2018. Ok, bah Voilà. du coup après le summit, parce que c'est vrai qu'au final la ligue on en a déjà parlé fin 2016 vu que c'était dans tes plans. Est-ce que tu veux revenir sur une date en particulier, le Western Clash ou des Ouais, on va choses? faire mais ça va être assez Ouais, rapide. ok, ok. Alors Western Clash, le plus important, tu en parlais tout à l'heure. Le Western Clash, c'est la première fois, encore une fois, à l'initiative de votre dévoué serviteur, on a l'annonce de Probus à la Western C'est Clash. vrai! J'étais à la Lyon C'était eSport pour l'anecdote. Parce que je ne gagnais voilà. toujours pas ma croûte. Donc j'avais été travailler à la Lyon eSport et on avait appris, après une intervention, on regardait le live sur téléphone et on fait putain, ils ont sorti Probius, c'est tout incroyable. C'était Voilà. Donc formidable. l'annonce n'était pas du tout prévue à ce moment-là. Et ça a été pareil, un travail avec l'équipe de dev et l'équipe US de les convaincre et de dire, vous savez, on paye déjà pour un broadcast. Il va y avoir déjà du monde qui regarde. Sera un élément supplémentaire. Ça apporte une valeur ajoutée au show. Ça va apporter une valeur ajoutée sur place. Donc on fait une annonce. On se sert de l'e-sport comme plateforme de promotion du contenu du Mais jeu, quoi, du je contenu du jeu. je t'arrête juste 2 secondes. Moi personnellement, alors je suis de l'extérieur forcément, mais ça me choque même en fait que tu dois convaincre euh, de la bien fondée de l'e-sport pour ça en fait. L'e-sport c'est une vitrine justement, ça sert à ça, ça sert à... Je veux dire, moi quand je regarde des joueurs excellents sur certains rôles, instantanément j'ai envie de jouer au jeu en fait. J'ai pas juste envie de le regarder. Et ça me sidère de me dire que il a fallu se battre, que la section e-sport ait dû se battre pour que les devs et Blizzard eux-mêmes pensent à ça en fait. Moi ça me sidère je trouve. Bah, ouais, après voilà, je vois dans le chat, je suis même pas sûr que la compétition l'ait fait, et que ce soit Riot ou autre qu'ils annonçaient. Ils ont peut-être annoncé du contenu autre, genre Il y avait les skins KDA je crois pour ouais, League of Legends. KDA, la musique, tout ça, à Ouais. l'occasion des championnats du monde. Mais c'est vrai que du contenu, publishing classique, c'est vrai que c'est pas, pour l'instant, les entreprises voient pas l'intérêt avec l'e-sport. Et c'est là que vous voyez un peu aussi je dirais la vision où nous en tant que joueurs on se dit mais c'est complètement con, mais d'un point de vue d'une grande entreprise c'est plusieurs départements qui bossent chacun sur leur propre projet et pour raccorder les wagons bah c'est du temps, c'est de l'investissement et c'est compliqué et c'est de l'argent aussi. Voilà, et puis c'est aussi pour le département, pour les devs Et et c'est pour même le pas de l'argent en département fait. PR qui normalement, historiquement chez nous, en tout cas chez Blizzard, est responsable des presses, des communiqués de presse, pardon, j'ai arrivé en français, des communiqués de presse et de la communication. Bah, c'est laisser aussi une part qui contrôle pas, parce que d'habitude tu contrôles le messaging, Oui, bien sûr. t'envoies en amont, t'as Ça les fait l'embargo, stresser, tout ouais. ça, Mhm. c'est connu. Là, c'est dire on va annoncer quelque chose en live. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet. Ouais. Tu vois, c'est pas possible de. Si un truc qui part en sucette, c'est sucette quoi. C'est sucette partie, c'est choupa choups, on est parti. On en Il n'y a parlera en pas il y a pas de 2018. retour en arrière. Donc il y a cette peur du live qui dans le. Voilà, sur d'autres trucs, des annonces, il y a un truc de dernière minute. Tu avais prévu d'envoyer le communiqué de presse à 15h, tu l'envoies à 16h30, il n'y a pas de problème. Là, c'est sur un événement live sans filet. C'est quelque chose qui se passe pas bien, c'est terminado. Donc, bah, c'était pression supplémentaire. Hein. C'est comme d'hab, j'avais fait Kaku, j'avais dit allez, on y va, laissez-nous. Bon, bah, t'arrives, tu trempes des genoux, quoi. Tu te dis ok, là, tu t'es engagé, maintenant, faut que ça tourne. Pour toucher les bois, ça s'est bien passé. Pareil, hein, le mec, le producteur côté ISL. Transpirait gras aussi. Je sais pas, bon, c'est quand on a appuyé live pour lancer la vidéo Probus, voilà, il était content quand c'était fini. Ça a duré 3 minutes, mais il a perdu 20 kilos. C'est bon, on y va. Et on a enchaîné le tournoi derrière, mais voilà, on avait prévu. C'était aussi l'occasion pour les sports de se servir du contenu du jeu pour ramener plus de viewers aussi, parce que c'est un peu, c'est pas forcément vrai, mais pour beaucoup c'est le nerf de la guerre, les viewers. On en reparlera tout à l'heure, mais c'était aussi l'occasion d'avoir un peu plus de gens se dire bah voilà, vous avez eu Probus, ça vous a plu, restez peut-être pour voir Oui, puis... des matchs, pour voir ce qui se fait à haut niveau, peut-être que ça vous intéressera. Clairement, c'est ça qui est intéressant, c'est cette espèce de vase communicant. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit que ça coûtait de l'argent. Alors forcément un peu, puisque temps égale salaire sur le temps de travail, mais
au final c'est même des économies d'argent parce que ça évite de devoir financer potentiellement de la production pour pouvoir annoncer la news alors que bah, justement tu es sur l'événement. Donc je reviens sur ce que je disais, c'est même une économie d'argent mais l'économie n'est pas faite parce que bah, c'est très contraignant sur tous les autres aspects. Je me reprends là-dessus parce que au contraire, souvent on a tendance à croire que c'est l'argent le problème de tout alors que c'est plus le temps en fait le problème. Le temps est synonyme pour potentiellement d'argent mais c'est surtout le temps le problème généralement dans les entreprises. Et il y a aussi le risque. Voilà, c'est pas que uniquement le fait que ça soit live, mais faire des choses différemment par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est prendre des risques, même s'ils sont minimes, mais il y a souvent la balance bénéfice-risque où on se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire différemment ou de faire comme ça? Quelle est la valeur ajoutée versus le risque potentiel qu'on a? Et du coup, des fois, bah, même si l'idée est bonne, c'est trop risqué, on se dit, bah non, laisse tomber, si ça marche pas, on va se faire tomber dessus, ce serait idiot. On en parlera de Diablo Immortal, par exemple, qui a subi ce genre de choses. Du coup, donc, pour donc on en a reparlé tout à l'heure, mais pour ce qui est du Western Clash, donc pour la première fois, on avait une vraie place, une vraie importance à ce match entre l'Europe et l'Amérique du Nord, parce que c'est vrai qu'avant l'année... En 2017, oui, j'ai sauté une année, pardon. Donc 2017, il n'y a pas vraiment. C'est vrai que moi à l'époque, j'étais pas très fan de ce genre de compétition parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. En fait, c'était une coupure. Ça faisait presque des show matchs en fait, des show matchs avec beaucoup d'argent, mais pas de véritable, on va dire, gain pour les équipes en dehors de l'argent et surtout pas de gain pour que ce soit la communauté ou même les commentateurs. Bah, c'est vrai que c'est génial parce que c'est quand même des grosses équipes qui s'affrontent, mais d'un autre côté. Même pour les équipes, c'est pas une place au championnat du monde, c'est pas un truc si important que ça. Alors en Europe, on le vivait quand même parce que tu avais vraiment la rivalité Europe-Nord-Amérique qui est vraiment très très présente. Je suis pas asiatique donc je sais pas trop ce que vaut la rivalité chinoise-Corée. Je sais qu'il y en a, mais malheureusement je n'arrive pas à avoir le ressenti de là-bas. Donc ce qui est certain, c'est que l'Europe, Amérique du Nord, bon c'était sympa, mais moi j'ai pas vraiment accroché en 2017 à ce format, même si je trouvais ça bien. Même si je trouvais ça bien, c'était toujours un événement physique. Non mais puis d'accord avec toi parce qu'on a changé le format l'année d'après justement pour que ça soit mieux. Autre chose importante aussi qui est vrai, que ce soit dans les régulières mais aussi pour les événements offline, la nouveauté de 2017 aussi, c'est ce qu'on a mis en place et c'était obligatoire pour les language stream aussi, tu t'en souviens peut-être, c'était la chat moderation. Il y avait donc une clause de modération de chat que ça soit Blizzard ou les équipes de production s'engageaient à assurer la modération du chat et tout ça venait d'un stream d'Hearthstone où il y avait un joueur de couleur qui s'était fait insulter dans le chat sur Twitch, le chat Twitch qui est toujours à la hauteur de sa réputation. Et ce jour-là, Mike regardait et il a vu les insultes et il est parti en mode Hulk et il a dit plus jamais ça. Donc il a retourné à la table et il a dit c'est terminé. Je ne veux plus jamais voir ça sur un stream Blizzard, c'est pas les valeurs qu'on véhicule donc c'est mort. Donc branle-bas le combat, ok, faut que ça change. Qu'est-ce qu'on met? On met en place des polices pour donc des policiers pour les language stream, tout ça. Et pour tous les événements qui étaient produits par Blizzard, c'était l'équipe du support client qui assurait la modération. Donc il y avait plusieurs modérateurs dans chacun des streams qui assuraient la modération en fonction des valeurs de Blizzard et pour s'assurer que les chats restaient rester dans les clous entre guillemets en tant que dans les insultes et tout ça, que ça reste bon enfant. Ça pour le coup c'était en 2018 aussi parce que 2017 c'était encore nous sur la Millennium TV. Donc par contre je crois qu'on avait signé effectivement un accord, un contrat en mode on devait... Enfin, c'était tout simplement pour avoir les droits de diffusion, nous devions modérer, etc. Mais les modérateurs Blizzard, c'est arrivé 2018 pour le coup. Mais c'était déjà quelque chose qui était entamé en 2017. C'était produit par vous. Il y avait la clause de modération, mais c'est quand on est passé sur Blizzeros FR, on en reparlera tout à l'heure, et sur les autres language streams qui étaient vraiment... possédé par Blizzard que là on a mis en place ça pour les streams, mais sinon sur le Western Clash et autres, enfin en tout cas sur l'anglais il y avait de la modération. Oui, c'est pour ça sur effectivement. Sur l'anglais il y avait des modérateurs qui étaient là et ils s'occupaient aussi du VOD, VOD clipping. C'est eux qui uploadaient les VOD
parce que c'était extraordinaire ça aussi, on n'en a pas parlé, mais le site web d'Heroes eSport, avoir les VOD disponibles dans les quelques minutes qui suivaient le match, clippés, sans spoiler, tous les résultats C'était dès disponibles de 2017 toutes les ça? régions au même endroit, ça a C'était dès été un 2017? travail en amont là, en 2016, un travail de fou. C'est Et vrai qu'il était Sam, bien en ça a plus, ce été un site, hein. tueur de ce côté-là. Il y a eu tellement de gens qui ont freiné des pieds, pas qui sont posés, mais qui ont freiné des pieds pour faire ça. Et grosso modo, son approche, c'était, il disait, il y aura un site web. Les gens disaient, non, non, c'est pas possible, non, pas les ressources, il y aura un site web. Non, 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 toutes les semaines, il y a un site web, il y aura un site web. Puis à un moment, en fait, il y a Chris Sigati qui a dit, mais c'est bien ça, un site web. Donc quand le vice-président il dit, bah il y a un site web, et bah forcément l'équipe web derrière elle a fait, bon bah jambon, et bah c'est parti, on fait un site Mais web. Donc voilà, ça a été la folie. Et on a eu notre site web et qui était génial, pour le Sam coup. voulait que les gens qui suivent l'eSport Heroes ils puissent aller à un seul endroit. Il trouvait que c'était compliqué, que Oui, les c'était VOD Wikipédia, étaient tout soit ça. CISL, soit c'est DreamHack, soit c'est machin. Là, il voulait que tout soit au même endroit, toutes les compétitions, toutes les ligues, tout soit disponible au même endroit, qu'il n'y ait pas de spoiler, qu'on ait tous les résultats disponibles. Il y avait la volonté de mettre en place des stats aussi par équipe, pourcentage de win, des stats en fonction des maps, tout ça. Donc il y avait vraiment une volonté d'avoir tout l'écosystème rassemblé au même endroit. Et j'ai trouvé cette vision aussi super maligne et d'avoir eu la bonne technique pour que ça arrive, puisque c'était pas gagné du tout. La première semaine où je suis arrivé, c'était mi figue mi raisin, et quand je suis parti, il peaufinait le site quoi. Mais, Donc il les a bourrinés bien comme il faut. mais c'est encore un point qui est vachement important parce qu'on a tendance à pas le voir ça. On n'imagine pas qu'en fait, des fois, il y a comment dire, une nouvelle ligne directrice. C'est pas forcément un mec qui vient d'arriver qui change sa vision, mais parfois c'est plus réussir à convaincre de sa vision. Et typiquement là, par exemple, la chance que le vice-président dise ouais non c'est cool. Et on s'en rend pas compte ça. On s'en rend pas compte de l'extérieur. On se dit que c'est qu'une seule entité, une seule entité tentaculaire ou une sorte d'essaim de ruche où tout le monde suit une doctrine. Il n'y a pas le cas là. Il n'y a pas le cas là chez Blizzard. On n'est pas connecté par le cas là. Les Ça Protoss marche pour pas ceux comme qui. ça. Et c'est même pas. Jolie référence. Faut se rendre compte que ces résistances-là, ou les choses qui se font pas, les projets qui se font pas, ou quand on n'a pas de support, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est que des fois les ressources sont limitées, que le département a d'autres objectifs qui sont fixés par leur vice-président à eux, qui leur donnent des objectifs soit de qualité de site, ou un certain nombre de sites qu'on va supporter cette année. Et donc quand tu es un mec qui arrive avec un site avec des demandes de fou, de dire au fait faudra l'updater toute l'année le site, parce que ça va être du live et que notre programme il dure toute l'année. Dans l'équipe du département web, c'était d'accord, il faut qu'on alloue des ressources toute l'année à ce truc là. Et même Alors que nos mecs ils sont déjà étirés tellement fin qu'on va au travers, tellement ils ont de trucs à gérer, et toi tu nous rajoutes encore plus et même dans le notre support, hein. assiette. Le Donc support. voilà, ça a été, après c'est des discussions à plus haut niveau sur on va rajouter des ressources, on va embaucher des gens, tout ça, mais c'est des discussions entre directeurs ou vice-présidents. Voilà, ça dépasse nous pauvres petits péons, mais faut comprendre que souvent c'est pas de la mauvaise volonté quand les gens refusent de faire quelque chose, c'est qu'eux aussi ont leurs propres contraintes, et que c'est pas, malheureusement, monde corporate, c'est pas le nom des bisounours où tu voudrais un site web, on va embaucher 3 web développeurs de plus et puis on va te le pondre, y a pas de problème. Non, malheureusement ça marche pas comme ça. J'imagine bien l'employé de chez Blizzard qui dit du travail, encore du travail, évidemment. Du coup, on va pouvoir peut-être attaquer les Worlds, donc le Mid-Season Brawl 2017, sauf si tu as des choses avant à évoquer. Non, je regardais Ah juste, oui. c'est parfait. Donc c'était déjà le cas pour Katowice, mais le Mid-Season Brawl, il y avait donc le serveur offline qui officiellement Oui. s'appelait la Battle Box. Oui, c'est vrai. Donc qui vient avec son lot de contraintes aussi. Qui étaient qui sont des contraintes logistiques. Donc la Battle Box, elle n'était pas aux États-Unis, hein, elle était en Europe, elle était dans les bureaux de Versailles. Mais genre une semaine avant l'événement, l'équipe de dev transférait la version du jeu qu'il fallait. Donc c'est l'intégralité du jeu, hein, c'est avec les fichiers sources, tout ça, côté serveur.
parce que c'est un vrai serveur, c'est pas juste t'installes, tu patches le jeu, ça marche pas comme ça. Donc ils avaient mis en place une pipeline, enfin un tuyau entre les US et l'Europe direct, voilà, tout un truc pour qu'on ait la bonne version. À partir de ce moment-là, c'était plus possible de changer la version. Donc s'il y avait un bug entre temps, c'était impossible de hotfix sur place. Même si sur la version live du jeu, on aurait pu hotfix et corriger un bug, une fois que c'était installé sur la Battlebox et qu'elle était en route vers l'événement, c'était terminado. On jouait sur cette version quoi qu'il arrive. Il fallait des ressources humaines sur place, côté informatique, qui gèrent la mise en place, le câblage réseau. C'est pas eux qui tirent les câbles, mais mettre en place le réseau, parce qu'il faut un réseau sécurisé spécifique pour la Battlebox, parce que c'est les fichiers sources du jeu qui est dessus. Donc ça a une valeur immense. Il y avait des contraintes d'avoir un agent de sécurité 24 heures sur 24. Ça coûte cher. Battlebox dans une salle fermée avec digicode minimum, avec un agent de sécurité devant, avec un contrôle d'identité pour ceux qui rentrent dans la salle de Battlebox, tout ça. Donc c'est des trucs qu'on voit pas ou qu'on a du mal à planifier en amont, mais que quand c'est sur place et que ça va impacter le coût de ton événement, tu dis c'est super cool pour le tournoi, on a des serveurs offline, il y a zéro ping, il n'y aura jamais aucune déconnexion, tout ça, mais par contre merci pour le budget, ça fait mal. Il y avait aussi, et puis toujours pareil sur les événements comme les Worlds Mid-Season Brawl, qui est de mémoire 8 jours de broadcast, mais qui s'étale sur 2 semaines. Les gens sont envoyés 2 semaines sur place. Tous les employés versaillais, que ce soit le support client, les gens de l'informatique, nous e-sport, on est toujours assujettis aux lois françaises. Et la loi française dit dans une semaine tu travailles pas plus de 48 heures, dans une semaine tu n'as pas le droit de travailler plus de 6 jours consécutifs, il doit y avoir 11 heures de repos entre 2 prises de travail, tu n'as pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour. Donc tu prends toutes ces contraintes là, mises bout à bout, et en fait tu te rends compte que une équipe de support informatique pour gérer la Battlebox, ce n'était pas suffisant, parce que les gens allaient devoir travailler, puis aller enfreindre une des règles que j'ai mentionnées. Donc on était obligé d'amener une équipe B qui voyageait elle aussi, mais pas allait aux mêmes dates, et qui prenait le relais de l'équipe A pour gérer la fin de l'événement. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on se rend pas compte de ce genre de logistique. Donc c'est des trucs tout bêtes, et voilà, vous allez me dire, c'est quelques centaines d'euros de voyage par personne, l'hôtel, l'entretien, payer la nourriture, voilà. C'est des salaires aussi qui sont versés, c'est des gens qui travaillent pas sur leur responsabilité normale, donc il y a entre guillemets une perte pour l'entreprise, et c'est un des nombreux... J'imagine qu'il y a une prime vu que c'est le week-end. Alors il y a des jours de récup, généralement on fait qu'on leur laisse prendre des jours de repos derrière. Les jours où ils ont travaillé le week-end, ils ont leur week-end dans la semaine, mais Blizzard offrait des jours, c'était à la discrétion du manager, mais généralement les gens ils avaient quelques jours de repos en plus où ils étaient payés mais ils venaient pas au travail, quoi. C'était pour récupérer, parce que c'est des environnements, c'est des événements, il y a du stress, voilà, c'est même si de manière générale la Battlebox tournait bien, et il y a toujours la petite perle de sueur, tu te dis ok, si ça crache, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est à lui de s'assurer que tout fonctionne. Et puis il y avait aussi un truc tout bête, mais il y avait aussi l'histoire des stats, parce que quand on joue une partie en ligne, les stats sont sur les serveurs Blizzard un peu partout dans le monde, sauf qu'ils sont connectés directement avec l'API, on peut aller récupérer les stats. Là, quand on voulait avoir les stats, par exemple quand on montrait dans les broadcasts le pourcentage de pick dans le tournoi de Greyman, le pourcentage de win, tout ça, en fait chaque soir, Très bon. à une heure donnée, les données de la Battlebox étaient envoyées aux États-Unis à un mec du département Business Intelligence, donc l'intelligence business, qui traitait les données et qui les renvoyait à DreamHack pour qu'ils puissent les intégrer le lendemain dans le broadcast. C'est incroyable. Ça. Et ça, c'est des trucs, tu vois, on n'y pense pas du tout, clairement. Ça, je savais pas. Que personne voit. Mais c'est un problème qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, le mec de la DreamHack, il pouvait se connecter directement à l'API, vu que c'était les serveurs de Blizzard direct. Alors que là, la Battlebox, elle est coupée entre guillemets coupée d'internet. Elle est isolée. Elle est sous vide presque. Quand je mentionnais tout à l'heure le réseau, personne ne peut y accéder de l'intérieur. C'est le flux vidéo qui part. Mais vu que les games sont joués en local, il n'y a pas de connexion à Internet. Donc c'est et pour l'API en local, je vois la question dans le chat, c'était compliqué. C'était compliqué.
c'est pareil, c'est un coût. C'est développer l'API en local, c'est un coût de dev. Et est-ce que le bénéfice que tu en retires, Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? est-ce qu'il est plus fort que le coût que ça va te coûter? Et l'équipe de dev a décidé que non. Et je connais pas assez le coup pour te dire si ça valait ou pas, mais c'était la décision qui a été prise. Donc ça a donné des trucs sympas avec le mec de DreamHack où on restait jusqu'à 23h dans la salle de production pour vérifier qu'il recevait bien les données. On ingérait les données, on regardait un aperçu, voir s'il n'y avait pas de trucs complètement aberrants, genre un pourcentage de pic à 300% ou un win rate à moins 50%. On veut pas montrer des erreurs sur le broadcast. Donc, Artanis pic à 75%. Par-dessus qui n'étaient pas prévus à la base quand il y a eu la bonne idée, parce que ça reste une bonne idée de mettre la Battle Box en place. Ça a eu des conséquences qu'on n'avait pas prévues, qui n'étaient pas prévues dans le budget, et que du coup, qu'il a fallu gérer tout au long de l'année. Alors, donc, le championnat du monde justement avec cette Battle Box. Alors nous, il me semble d'ailleurs, je voulais en parler, mais pour nous, il me semble aussi que ça a été quelque chose vraiment particulier parce que justement, on a dû signer ce contrat. Alors, mes souvenirs sont vagues parce que je confonds, enfin, il y a la grosse confusion entre 2017 et 2018. Mais 2017, il me semble qu'on a pour la première fois un contrat avec Blizzard et du coup, on est reconnu officiellement comme casteur affilié Blizzard, ce qui n'était pas le cas en 2016. Enfin, en 2016, on devait faire des trucs aussi, mais c'était pas aussi. Enfin, on commence à voir cette montée en puissance des castes régionaux et notamment européens, parce que c'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier. Moi, à ton contact, c'est vrai que on apprend ce genre de choses, mais c'est vrai que aux États-Unis, ils n'ont pas de problème. Il n'y a qu'une seule langue, donc c'est anglais. Ils ont un cast et c'est tout. En Corée, ils ont un cast, la Corée c'est tout. En Chine, ils ont un cast, la Chine c'est tout. En Océanie, ils ont un cast, c'est l'anglais, c'est tout. Et au final, même sur les compétitions officielles, je crois que vous faisiez venir un casteur australien. Un ou deux suivant l'événement, mais ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est le cast officiel. Donc en fait, il n'y a que l'Europe qui est embêtante sur le papier, puisque là, vous avez au moins la Russie, l'Allemagne, la France, parce que ça, c'était les 3 plus gros regional streams, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Espagne. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Pologne, c'est vrai, bien vu. Pologne. Italien aussi de temps en temps. Donc ça fait déjà 5 ou 6 là déjà. Ouais, sachant que c'est des duos, des trios, voire des quatuors. Voilà. Donc c'est... sachant que parfois il y a plusieurs web TV, ça on va en reparler aussi. Donc c'est toujours... c'est très compliqué. L'Europe est très bâtarde à ce niveau-là parce que c'est une particularité européenne. Et ce qui est marrant, c'est que l'Europe, malgré tout, pour Heroes of the Storm, c'est aussi un gros viewership au final. C'est un gros viewership et même une grosse player base aussi. Une très grosse player base. Oui. Et je me rappelle que Riot, pour comparer avec Riot, je sais que les serveurs européens étaient toujours problématiques parce qu'il y a peu de décalage horaire. Aux États-Unis, il y a une rotation chez les joueurs. Puisque les joueurs de l'Ouest, quand ils arrêtent, c'est les joueurs de l'Est qui prennent, etc. Alors que l'Europe, très très compliqué. Ça a toujours été une région bordélique parce que tous les joueurs de tous les pays en fait jouent au même temps. Et c'est toujours très particulier à gérer d'un point de vue logistique et infrastructure pour une entreprise. Oui, exactement. Mais de manière générale, le MSB 2017, c'est un peu le perfect event. C'est l'événement parfait. Perso, c'est ma compétition préférée. En termes de format, pareil, tu as parlé, quand je parlais d'apprendre de ses erreurs, on reparlait de la Gamescom, ces histoires de faire des matchs à la suite et de se retrouver sur un match de départage et les joueurs sont usés, les parties durent super longtemps et c'est pas le meilleur niveau compétitif parce que à cause de l'enjeu et de la fatigue. L'un des problèmes du format double élimination, c'est que l'équipe qui va remonter tout le loser bracket, elle va jouer plein de matchs à la suite et elle va se retrouver en grande finale en ayant potentiellement déjà fait un BO5 de 5 games juste avant. Alors vous me direz c'est normal, elle vient du loser bracket donc elle a un désavantage. Sauf qu'elle avait déjà un désavantage puisqu'elle avait un match de retard. Donc c'était entre guillemets la double punition de la faire jouer des fois 5, 6, 7 heures de suite sans interruption parce qu'on va pas faire un break de 45 minutes pour qu'ils aient le temps de se reposer. Donc c'est là que sont intervenus un truc pareil que j'ai mis en avant, les All-Stars, où j'ai dit, pour éviter qu'on ait 35-40 minutes de temps d'attente entre la finale du loser bracket et la grande finale, on va intercaler un programme plus fun
plus grand public. On va investir la communauté dans ce programme avec un système de vote où les gens vont pouvoir voter pour les joueurs qu'ils veulent voir dans les line-up All-Stars. C'était bien aligné avec les valeurs du jeu aussi parce que ça rapproche. C'était des gens, soit de la Team Ouest ou Team Est. C'était des gens d'horizons différents, de cultures différentes qui se retrouvent encore une fois dans le Nexus pour être ensemble en équipe, donc partager quelque chose. Donc c'est vraiment en accord avec les valeurs bizarres. Et on a essayé d'implémenter des règles un petit peu particulières, notamment le dernier match c'était double damage, double damage, double speed, pour apporter un truc un peu plus sympa. Donc pareil, hein, c'est inspiré du All Stars de League, hein, j'ai aucune honte à le dire. Voilà, j'avais trouvé le format intéressant. Et d'avoir un petit BO3 qui permet à l'équipe qui sort du Loser Bracket Finals de se reposer, de préparer leur grande finale. Ça assure que le spectacle pour la grande finale, il soit au top. All-Star qu'ils ont arrêté d'ailleurs, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont arrêté le All-Star en plus, Riot, il me semble. Je suis plus autant qu'à une époque. C'est possible parce que eux, c'était un standalone event, c'était un événement à part entière. C'est ça. Alors que nous, c'était imbriqué dans un événement plus grand et ça servait. Voilà, maintenant vous avez la justification de pourquoi on le faisait à ce moment-là et pourquoi on le faisait au MSB, pour qu'il y ait cette cassure pour l'équipe du Loser Bracket. Et dans les règles du All Stars, on avait interdit aux joueurs qui faisaient partie de la grande finale de jouer les matchs de All Stars pour qu'ils puissent se reposer, se concentrer sur la grande finale puisqu'on veut le meilleur final possible. Et bon, alors c'est peut-être une coïncidence, coup de chance, mais les finales de MSB c'était les meilleures finales. C'est des games qui vont jusqu'à il y a 7 matchs, c'est super serré, c'est des finales de fou. Est-ce que ça a joué? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, il y avait tous les éléments pour on a mis en place la sécurité, un peu de repos pour que les gens soient dans de bonnes conditions et qu'on respecte encore une fois l'intégrité compétitive. Mais ça, par exemple, là-dessus, je pense généralement à être assez empathique, réussir à me mettre dans la peau du dev et essayer d'anticiper des contraintes, mais c'est impossible d'anticiper toutes les contraintes. Et c'est vrai que là-dessus je fais mon mea culpa parce que moi le All-Star j'ai toujours trouvé que c'était nul, parce que c'était de la clown fiesta globalement, hein. C'était gazleux, je vais faire des tourelles, j'ai jamais joué gazleux. C'était pas très intéressant à commenter d'un point de vue personnel, d'un point de vue commentateur. C'était au contraire, tu venais d'avoir une demi-finale qui était géniale, une équipe qui est en train de remonter le loser bracket, t'es en mode on veut la finale. Donc j'avoue que c'est vrai que les All-Stars, j'ai jamais vraiment accroché. Mais c'est vrai que tout simplement, ça sert à reposer les joueurs pour te proposer un meilleur show derrière. Donc c'est vrai que je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Et là-dessus, je fais mon mea culpa. C'est ma faute de l'avoir jamais communiqué aussi, du coup. Voilà, c'est le tort partagé, tu vois, c'est faire un meilleur boulot de communication et de dire pourquoi on fait les choses. Après, tu vois, on voulait pas aussi que ça soit, on voulait pas dénigrer les All-Stars, donc dire que c'est juste un bouche-trou vis-à-vis des joueurs oui, bien qui sûr. jouent All-Stars. Tu veux vendre un concept, bien sûr. Bien sûr. Cool pour eux, donc on voulait pas ça non plus. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas activement communiqué dessus, mais c'est vrai que pour les lingots stream, on aurait pu le dire. Et ça a du mal à passer aussi avec les casters sur place. Hein. Je me suis un peu battu, entre guillemets, battu c'est un grand mot, mais j'ai un peu haussé la voix pour qu'il caste le truc, quoi. Il disait non mais c'est ton truc, on veut pas le caster. Puis au final, quand tu regardes les VOD en anglais, les mecs ils ont pris un plaisir fou. Disons que c'est parce que c'est par rapport au sérieux qu'ils ont d'habitude. Là, ils pouvaient utiliser un langage différent, tu vois, aller un peu plus se lâcher, faire des blagues. En fait, ils se sont rendus compte que c'était. Et puis tu vois sur les joueurs qu'il y a qui se font plaisir. Donc en fait, tu te dis pourquoi moi je ferais le grognon. Et je crois d'ailleurs dans les commentaires des vidéos YouTube, il y a J-How qui au début il est pas content dans les drafts, quoi, parce que pour lui le draft a pas de sens. Il est un peu grognon. Et voilà, et à ce moment-là, il n'avait pas encore compris l'intérêt du mini format. Et encore une fois, faute à moi de pas l'avoir communiqué clairement avec les casters, à dire mais c'est juste pour qu'on ait un meilleur show après. Donc prenez votre mal en patience. C'est 30 minutes, 35 minutes entre guillemets pour vous de souffrance parce que c'est pas du compétitif à commenter, mais bon, c'était voilà, et c'était un test aussi. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on a eu le support européen. Notamment, on a eu le droit, c'est là qu'a été développé ce qu'on appelle le voting tool, qui a été utilisé pendant très longtemps après
où les gens dans le chat pouvaient utiliser ces points d'exclamation Digwin ou Fanatic Win ou peu importe. C'était la première fois que c'était implémenté et après ça a été récupéré dans la saison régulière. C'est vrai, surtout Et 2018. ça a été récupéré dans les événements, tous les événements offline. Même sur le BIS. C'est que ça marchait cross-channel, c'est-à-dire que on pouvait mettre le bot dans les channels français. Et si moi je votais hashtag Digwin, exclamation Digwin, bravo l'objectivité. C'était pris en compte dans les résultats globaux. Donc ça prenait en compte tous les language streams et toutes les communautés. Et c'était multiplateforme. Ils avaient fait un truc de fou, l'équipe de dev. Donc j'ai remercié les web devs de Versailles. Quentin, s'il est dans le chat, merci à lui. Ils avaient fait aussi que ça marchait cross-platform. C'était 2018. Ça pouvait marcher sur Twitch, ça pouvait marcher aussi sur Twitter. Alors on n'avait pas les ressources pour faire de mettre pour chaque match des polls sur Twitter et autres, mais la technologie permettait de le récupérer. Et ce programme qui a été développé pour Heroes, ce mini-programme ce tool de vote est tellement performant qu'ils s'en sont même servis pour l'Overwatch League. Donc c'est pour dire, qui était quand même, on rappelle, le flagship, le truc bien brillant, tout shiny. L'Overwatch League c'était le top du top quand ça a été lancé de e-sport. Donc pour que l'Overwatch League se serve de ce voting tool, c'est qu'il y avait quelque chose. Et encore une fois, c'est un truc qui a été mis en place par Heroes, qui a été récupéré. Donc ça a bénéficié le business, ça a bénéficié notre franchise, tant mieux. Mais voilà, on n'a pas fait que des choses terribles côté Heroes eSport. Mais justement, moi je voulais me le noter, mais voilà, c'est bon, j'ai mon stylo. Parce que je voulais me le noter parce que ça n'a rien à faire maintenant, mais c'est vrai que concernant l'Overwatch League, j'ai des choses à dire. Parce que j'ai eu un peu le sentiment, tu sais, qu'on était le laboratoire, on était un peu les souris. On était un peu les souris d'expérimentation, tu sais, pour Overwatch, quoi. C'était assez frustrant comme période, mais bon, c'est pas le moment. Mais on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Et donc du coup, il me restait 2 points sur le MSB. Il y a donc on en a parlé un petit peu, l'investissement humain et économique d'un tel événement, mais c'est encore quelque chose de faramineux en termes humains, c'est-à-dire que on est sur des événements super quali. Côté Blizzard, il y a vraiment cette volonté, les événements e-sport, que ça soit le plus quali possible, que ce soit dans le broadcast, mais aussi pour les gens sur place, les joueurs, la presse. On est les premiers Heroes aussi à avoir fait des press rooms, où à la fin de chaque match, les joueurs allaient en interview et la presse avait l'occasion de leur parler, de leur poser des questions sur leur victoire, de comment ils se sentaient dans le tournoi. Donc on avait des gens des relations presse qui étaient sur place, qui géraient les interviews. On avait des mini-salles où il y avait Sam et d'autres VIP, que ce soit Mike Morheim ou d'autres, qui donnaient aussi des interviews à la presse sur place. Ça aussi, c'était géré par l'e-sport parce que c'était pendant le tournoi e-sport. Donc il a fait tous les MSB du héros, ça parlait de l'e-sport, ou pour Mike, ça parlait de Blizzard en général, mais c'était mis en place aussi. On avait donc des staff rooms, on avait une salle réservée tout le staff de Blizzard, pour qu'ils viennent donc avec du café, de l'eau, voilà, pour qu'ils puissent se reposer quand ils sont en pause. Parce que te reposer sur une chaise dans le gradin, c'est pas vraiment relaxant. Donc autant avoir une salle au calme quand tu as tes 15 minutes de pause. Puis après, il y a tout ce qui est les fonctions de support, donc les gens de la communauté qui venaient sur place, soit pour faire des distributions de goodies, soit pour interagir avec la communauté, pour faire des giveaways, donner des skins. Les chefs de projet qui venaient sur place pour s'assurer que tout était bien aligné avec ce qu'on avait décidé en amont. Les gens qui viennent faire les talent managers, donc les gens qui s'occupent que des casters. S'assurer qu'ils ont bien tout, que dans leur salle les talents ils aient de quoi manger, de quoi boire, ce qu'on appelle les team managers. Donc on avait un employé Blizzard par équipe, donc qui s'assurait que l'équipe était bien au bon endroit au bon moment, qu'elle soit bien 15 minutes avant le début du match en backstage avec tout son équipement, avec les bons hoodies, que voilà, personne soit en tongs, des choses comme ça, tout ce genre de choses là. Donc Zarya, tous ces postes, des gens qui font du travail, qui sont jamais sur la caméra, qui gèrent les frustrations des uns et des autres, qui sont vraiment voilà, au contact, hein. C'est eux, ils sont au contact de la colère de certains, ou de la frustration. Ils étaient là aussi pour épauler les équipes quand elles sont éliminées. Les talent managers qui s'occupaient des équipes de régions mineures, c'est difficile comme boulot parce qu'ils viennent, ils se font stomp sur 2-3 BO,
Ils ont pas vu la lumière du jour, les mecs. Et en plus, ils se font ils insulter ont sur pris la les. fessée toute la semaine et derrière, Et même la commu leur dit qu'ils ont rien à faire là. Qui font de l'empathie derrière, qui les accompagnent. Donc il y a tout ce boulot là. Il y a beaucoup, j'en oublie. Donc, voilà, tous les informatiques qui sont avec la Battlebox, qui s'assurent que tout va bien. Qui sont là aussi pour aider la production si jamais ils ont un problème. Et ben ils ont des connaissances un peu partout. Ils gèrent ça. Chez nous, il y avait ce qu'on appelle le Broadcast Quality Control, donc le contrôle de la qualité broadcast. Donc c'est une personne qui est dédiée à ça. Voilà, je me rappelle de ça. Vous l'avez subi parce que pendant un bout de temps c'était moi, mais c'est pour rigoler. C'était très souvent moi, mais c'est quelqu'un qui va regarder les broadcasts, le broadcast vous avez anglais, mais aussi tous les autres broadcasts, ça, et qui va faire des retours. Voilà. Ça c'est une relique de cette époque. On cache la marque, du coup. Voilà, donc c'est jamais changé, tu vois. On peut avoir toute la qualité, les standards qualité qu'on a, qu'on va essayer de pousser et de monter tout le monde, de monter cette barre de qualité pour s'assurer qu'on ait le meilleur show possible. Donc c'est celui qui fait le broadcast quality control, c'est celui qui va être en lien direct avec la production via un document. Donc c'est un Google Doc, tout simple partagé avec la production, où on fait un screenshot de tout ce qui va pas. Donc dès qu'on voit un truc dans un plan qui va pas, on voit un câble, on voit quelque chose qui devrait pas être là, on fait un screenshot et on dit ça faut que ça change, la transition elle est pas cool, c'est un niveau d'audio qui est pas bon, la musique est trop forte ou machin, on fait le retour. Donc dans le Google Doc il y a plein de sections différentes. On fait aussi la gestion de l'événement en live, parce que quand on est live, le host, il n'est pas au courant de ce qui se passe en backstage. Si c'est un problème, c'est une équipe qui est en retard, quelqu'un qui a fait une chute ou peu importe, où il a oublié sa souris. Donc c'est les personnes de Blizzard qui font remonter au Broadcast Quality Control, qui en informent le directeur, donc le réalisateur du show, de ok il y a un problème, et c'est ce réalisateur là qui va parler dans l'oreille du host pour lui dire délai de 5 minutes. Stall, meuble comme tu peux, fais ton meilleur Ikea, on aura 5 minutes de retard sur le prochain match. Donc il y a toutes des chaînes de communication sur différents canaux et tout qu'on voit jamais, mais faut se rendre compte que sur des événements comme ça, le MSB, j'étais responsable de 60-70 personnes au total, entre l'équipe de production et tous les gens de support. C'est des très grosses machines. Et alors là je suis là ce soir, j'ai cette chance là, mais tous les autres personnes qui contribuent à ça, qui eux aussi font des horaires de fou, eux aussi ont la meilleure volonté du monde, eux ils sont jamais mis en avant, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment un gros travail d'équipe. C'est pareil chez Riot, c'est pareil chez tous les autres, c'est vraiment des gens qui se donnent corps et âme pour qu'on ait des produits et des broadcasts qui soient super cool. Et je trouve ça dommage quand je vois les gens qui crachent un peu gratuitement sur des trucs, sans aucune empathie. Tout le travail qu'il y a derrière, et on juge tout le temps les autres sur leurs actions, et on se juge soi-même sur ses intentions. Il faut pas en douter une seule seconde, tous ceux qui font de l'e-sport, ils ont toutes les meilleures intentions du monde. Ils veulent le meilleur show possible, la meilleure compétition possible. Mais après, il y a des contraintes, il y a des choses des accidents qui arrivent, des choses pas prévues, et ça met un petit grain de sable dans l'engrenage, et au final, des fois, il y a des delays, il y a des pauses, il y a des choses qui vont pas comme prévu, mais l'intention de base, elle est là, c'est de faire un super broadcast. Et globalement, de toute façon, ce qui est, je dirais, contestable très souvent, c'est le manque d'empathie qu'on peut avoir. Toute l'information va très très vite sur Internet, et pas que sur Internet d'ailleurs, donc on se met pas du tout à la place de... Et puis, on recherche la facilité, on n'a pas envie de se prendre la tête. J'ai un problème, c'est lui, c'est sa faute, à lui. On réfléchit pas à toute la machinerie et tout l'engrenage qui est derrière. D'ailleurs, c'est très drôle parce que nous, en tant que créateurs de contenu, commentateurs, etc., on est souvent en première ligne de la communauté, et c'est vrai que des fois, on a l'impression que... Moi, quel que soit le créateur de contenu, je vois souvent des personnes qui viennent, ils disent c'est quoi le prochain perso, c'est quoi le truc, etc. Et toi t'es en mode en fait j'en sais rien, je suis au bout je suis au bout, et ça me fait rire parce que ce que tu disais par rapport au Mid-Season Brawl, tu gérais tellement de choses que pour nous même c'était dur, et heureusement on se connaissait un petit peu parce que par exemple on était trop fiers de notre production, notamment le Mid-Season Brawl 2017. Moi j'ai un extraordinaire souvenir, je veux dire tout était réuni pour avoir un souvenir exceptionnel, et c'est vrai que tu te donnes à fond sur tout le week-end, et le seul message qu'on reçoit c'est le logo il est pas droit. Genre c'est un truc comme ça, tu vois, et t'es en mode je suis désolé. Non mais t'inquiète. C'est parce que trop sur bien sûr, parce que t'as trop de choses et t'as pas le temps de mettre les formes. Trop de choses à faire, trop de choses à gérer. Bien sûr. Faut savoir que tout le contenu additionnel que vous voyez, les interviews, tout ça,
tout ça est validé. Pareil, je validais tout. C'est le poste de Broadcast Quality Control. Donc cette personne-là valide tout. Parce que vu que c'est du live et que c'est marque officielle Blizzard, s'il y a des gros mots, s'il y a des choses racistes ou autres, c'est de ma responsabilité. Donc tout est review en live. En live, c'est-à-dire que des fois, au cours de la journée, des interviews sont filmées avec les équipes qui sont qualifiées pour le round d'après. Par exemple, on va dire comment vous vous sentez pour la demi-finale qui arrive. Et cette interview-là, elle est montée en parallèle qu'il y a le show. Et pendant le show, il y a le directeur qui m'appelle, le réalisateur, et qui me dit est-ce que tu peux valider ça? Et je regarde pendant le show, pendant un match, on regarde le contenu ensemble. Je fais mes annotations, je fais mes retours, donc pareil, ça faut enlever, ça faut changer le plan. Et ça nous arrive de faire 3-4 versions sur sur un petit spot qui fait 45 minutes, on fait 3-4 versions, et c'est ça pour chaque spot. Et tout ça est fait en parallèle du broadcast. Faut vraiment pas croire que les gens, l'e-sport, c'est on est assis à l'arrière d'un siège et on regarde comment ça se passe, on se tourne les pouces, attention à leur torse de pas trop tourner les pouces. Il y a tout le temps un truc à faire. Et le pire peut-être, c'est qu'on est tous fans du jeu et il y a très peu de gens dans les sports qui peuvent profiter des games. On regarde les games de loin, mais on n'a pas le temps de profiter du spectacle. Et souvent, moi ça m'est arrivé des gros événements de devoir regarder les VOD pour apprécier les games qui sont joués final, parce que quand on arrive à un base rush, il faut aller direct vers l'observateur pour être sûr qu'il a bien compris qu'on allait faire un split screen, qu'on allait montrer le base rush en parallèle. Il faut bien que la réalisation ait compris aussi qu'on va mettre les deux plans en même temps, tout ça. Oui, on l'a vu à la répétition, mais là c'est du live, donc vaut mieux être sûr que déçu de ne pas l'avoir fait. Donc il y a plein de choses qui se passent en live qu'on est obligé de gérer, tous les petits problèmes, tous les petits anicroches. C'est genre des trucs, par exemple, ça m'est arrivé sur le Mid-Season Brawl que le service repas était soi-disant 24h/24, et puis la DreamHack avait décidé, enfin pas les gens avec qui on travaillait, mais d'autres personnes de DreamHack avaient décidé que ça s'arrêtait à 14h. Sauf qu'il y avait des joueurs qui étaient en match de midi à 14h. Les horaires pendant les horaires de repas, ils étaient dans un BO, ils n'ont pas pu manger, et ils se pointent au restaurant qui était censé être ouvert 24h/24, et on leur dit bon bah ça rouvre à 19h, salut les gars. Donc toi t'es là, on te fait remonter ça, tu fais c'est mort en fait. Donc ils vont manger, donc en fait tu rappelles le cuistot là, qui a pris sa banane, qui est en train de rentrer chez lui, puis il revient, puis il nous fait une autre plâtrée de pâtes. Puis il demande pas si je m'en fous s'il est content pas content, les joueurs ils mangent. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Bon là ça fait peut-être rire, c'est des petits trucs, des petites broutilles, mais il y en a plein tout au long de la journée. Malgré toutes les répétitions qu'on fait, tout le planning. L'événementiel, c'est la gestion de l'imprévu. Ouais, c'est clairement Par définition, ça veut dire que c'était pas prévu. Donc c'est uniquement ça. Et avec l'expérience, on essaye de prévoir le plus possible. Mais il y a encore toujours des imprévus. C'est des trucs, ça arrive. Une fois qu'on a fait la paix avec ça, on peut réussir à mieux gérer la pression et les trucs à l'instant T. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe pas comme prévu. Alors, voilà, donc je voulais vraiment parler de l'investissement parce que c'est pas uniquement le département e-sport, on parle de e-sport plein de départements ce soir, mais il y a toutes les autres fonctions de support, les gens qui sont en amont, la communauté et autres. J'ai parlé des web devs qui ont développé les tools, tout ça, qui ont développé les sites web aussi, ceux des US, les développeurs aussi qui ont fait des choses pour nous, on en reparlera, les JC Beats. Les bannières pour les équipes, tout ça, c'est du temps de développement. Donc c'est des devs qui ont bossé pour l'e-sport aussi. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un travail d'équipe et il y a beaucoup de monde derrière un broadcast et derrière les événements. Alors petit rappel pour recontextualiser au niveau vitrine, j'ai envie de dire. Mid-Season Brawl 2017, personnellement, probablement l'événement le plus beau que j'ai pu faire. C'est le dernier c'était le dernier gros cast que j'ai fait en duo avec Saelind d'ailleurs, et finale 100% européenne, ça a été sur 2 semaines, avec première semaine les phases de groupe, où il y a une équipe qui se démarque de toutes, c'est eStar, une équipe chinoise, avec, si je dis pas de bêtises, l'autre qui était, je crois que c'était, je sais plus si c'est Dignitas ou Fnatic qui domine les phases de groupe aussi pour l'Europe. Je crois que c'est Fnatic. Donc Fnatic, eStar, et les deux équipes qui se démarquent, et eStar qui est le numéro 1 chinois, très très grosse équipe, Xingse, la star chinoise, etc. Finalement, Mid-Season Brawl, demi-finale winner du coup, entre eStar, Fnatic,
Et ce sera tout simplement la dernière compétition d'E-Star. Ils ont pris 3-0 et les joueurs chinois en interview disent ils n'ont jamais vu ça. Enfin, le public, c'est suédois. Les Fnatic, c'était que des Suédois. Ils sont en Suède, public suédois. Les E-Star complètement tétanisés. Ils prennent 3-0 dans le winner et ils reprennent 3-0 dans le loser, je crois, un truc comme ça. Enfin, ils ont été détruits. Et la structure E-Star, d'ailleurs, arrêtera ensuite, après cet échec, Heroes. Et au final, ce qui est intéressant, c'est surtout les Coréens qui se font manger, déboîter par Dignitas principalement. Dignitas qui remonte tout le loser bracket et qui arrive en grande finale 100% européenne. C'est la seule fois où on a eu une finale 100% européenne et qui s'est jouée à 4-3, donc finale BO7. Encore une fois, j'ai des frissons. La finale est bien sûr sur YouTube. Super. Et je vous invite vraiment à la voir parce qu'on se dit oui, c'est une vieille finale, on s'en fout, la méta, gna gna gna. Mais c'est vraiment des événements, c'est un événement incroyable. Et le match est exceptionnel avec notamment 2 Français en finale à cette époque-là, JPL, le tank de Dignitas, et bien sûr Méné, qui joue toujours au jeu. Méné, qui est l'un des meilleurs matchs de l'histoire du Heroes of the Storm. Donc ça a été une finale exceptionnelle qui se termine sur Sky Temple, donc Temple Céleste. Et victoire du coup, première victoire de l'Europe au championnat du monde pour un événement européen devant un public européen. Enfin, tout était réuni, super. Tout était réuni pour avoir. Et même niveau show, c'était les mêmes équipes DreamHack que l'année d'avant, donc on avait appris à se connaître, on avait pas mal bossé en amont sur le show. Voilà, on avait gagné beaucoup de temps aussi avec le fait qu'il y ait maintenant le draft in-game. Qui a vraiment changé la donne aussi pour la vitesse de show, donc c'était super cool de ce côté-là. C'est vrai qu'on l'oublie celui-là. Il y a un truc tout bête aussi que j'avais demandé en amont et ils m'ont gardé la surprise pour sur place, et ça a été une super agréable surprise de la part de DreamHack, c'est que j'avais vu ça pareil chez Riot, où il y avait des plans où on voyait soit les hosts, soit les casters. Il y avait un plan où on voyait la scène derrière eux en fait. Et ils castaient depuis une balustrade. Il y a vu ça pour les Worlds, je crois. Et j'avais dit ça serait cool d'avoir ce plan là, d'avoir les casters quasiment dans le public avec une vue plongeante sur la scène quand on passe sur leur caméra. Et je suis arrivé sur place et j'ai vu qu'ils avaient fait un boost en haut et ils m'ont dit ça c'est ta surprise Fabien, et c'est super cool, et à l'image ça rend super bien. Et ils l'ont refait l'année d'après et ils avaient même mis une vitre pour couper du son pour pas qu'il y ait trop le public, et c'était vraiment, ça rajoute un petit truc au show, j'étais super content. Voilà, c'est vraiment des très très bons souvenirs. Et à savoir aussi cet événement là, je regrette maintenant parce que j'ai perdu l'espérance de vie, mais on s'était dit mais attendez, il y a les gens de l'année dernière, j'avais fait le constat, mais il y a les gens de toutes les régions. C'est trop cool, il y a les représentants Blizzard de toutes les régions. Oui, tous les HGC Corée, HGC Chine, tous. L'année prochaine on fait un summit où on parle de la GC, de comment est-ce qu'on le fait l'année d'après, tout ça. Et Sam m'avait dit, mais c'est une trop bonne idée. Donc t'as l'équipe US qui débarque, l'équipe chinoise, l'équipe coréenne, enfin tout le monde, toutes les régions. Et puis on s'est dit, on va faire une summit, une semaine, pendant la phase de groupe. Sauf que bon, il y avait tous les jours, il y avait des matchs. Et donc, idiot que je suis, on a décidé de faire ça le matin. Donc en fait, tous les matins, je me levais à 7h. Et on faisait le summit le matin, et à midi et quelques avec Matt, on disait on arrête là, on part du summit, et on prenait le taxi, on arrivait dans le studio de Stockholm pour lancer le show pour 13h. Voilà. Et il y avait donc j'avais des personnes sur place, notamment Chao, qui gérait toutes les répétitions le matin, parce qu'il y avait des répétitions tous les jours. Voilà, parce qu'il faut pas croire qu'on fait sans filet, mais on a toujours des sécurités. Donc même si on s'est servi du matos la veille, tous les matins il y a un petit check technique de toutes les caméras, du son, des volumes, des balances, pour être sûr qu'il n'y a aucun problème pendant le live. Donc c'était Chao qui gérait ça, et donc nous on débarquait à midi et quelques, et j'arrivais, et les mecs de DreamHack qui direct, le réalisateur me sautait dessus, il disait voilà, il y a je sais pas combien de vidéos que tu dois approuver avant qu'on soit live, donc allez, c'est parti, on met le casque, je vais voir Chao, il y a eu des couilles, c'est bon, on gère, c'est bon, on y va, tac. Et c'était donc tu fais ta journée de broadcast, à savoir à la fin de chaque journée de broadcast il y a un débrief avec l'équipe de production. Donc il y a déjà un débrief avec tous les gens de Blizzard que j'ai mentionné un peu avant, l'équipe technique, tous ceux qui ont fait les team managers, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la journée que vous avez gérés, mais qui sont pas optiques, qu'on pourrait peut-être optimiser pour demain, ou des choses qu'on pourrait changer, est-ce qu'il y a des problèmes, machin.
Ils font ce retour-là, donc on a des réunions avec pas tout le monde en même temps, mais on essaye de séparer. On prend ça, on voit les chefs de projet d'équipe de production qui gèrent toute la partie logistique pour régler ces problèmes-là. Ensuite, on s'assoit avec le réalisateur pour dire ok, le broadcast aujourd'hui, c'était cool, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas bien marché. Et aussi, on a aussi un peu, pas forcément au même moment, soit avant, soit après, une petite discussion avec les casteurs pour savoir, ok, les temps forts de la journée, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui a pas allé, est-ce que la narration vous va, est-ce qu'on garde le même message, est-ce qu'on a des choses à changer, parce que voilà, si par exemple il y a eu un gros upset, comme tu as dit, Star qui s'effondre, est-ce qu'on l'incorpore dans le fil rouge de l'événement, est-ce qu'on en parle plus, est-ce qu'on le détaille, est-ce qu'on sur la partie analyse, est-ce qu'on va aller un peu plus dans la profondeur, essayer de comprendre le pourquoi de la débâcle, des choses comme ça, ou est-ce qu'on se dit, bah non, on va pas les enfoncer plus que ça, on les laisse tranquilles, on va se concentrer sur les équipes qui sont encore en lice. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait au quotidien, pareil, qui n'est pas visible. Et en plus le soir, donc on mange, et puis après, c'est, je sais pas, c'est 22-23 heures, et puis il faut faire le rapport quotidien. C'est-à-dire que tout ce dont on a discuté avec tout le monde, on le met par écrit, parce que tout le monde se dit non mais on s'en souviendra et tout, mais c'est faux. Sur des événements comme ça qui durent 14 jours, t'as tellement de choses si on note pas, à la c'est mort. seconde. Donc tout est noté, et c'est un email qui est envoyé à plein de gens à travers le monde, donc des gens soit qui aiment bien suivre, donc c'est un résumé des problèmes techniques, des moments forts de la journée, que ce soit au niveau du show, des résultats. On fait un petit screenshot du site internet pour mettre les résultats qu'il y a eu aujourd'hui, qui se passe le lendemain. Et donc on envoie ce rapport tous les jours, voilà, tous les soirs. Donc en fait, ça fait des journées qui sont complètement flinguées, parce que j'étais dans un tel état que je me couchais, je prenais une aspirine avant de me coucher. Parce que je savais que le lendemain, j'avais 4-5 heures de sommeil, j'allais me lever avec mal de tête. Donc c'était de la prévention. Je prenais 1 gramme tous les soirs pour le lendemain. Pire que la BlizzCon, Donc du coup au bout de 14 jours, c'était le MSB. Oui, mais pire Parce que la BlizzCon BlizzCon, justement, pour toi, en termes de... Ah bah la BlizzCon, 100 fois mieux, parce que j'ai moins de responsabilités sur place. C'est pas moi qui. C'était Josh Shaw, donc le producteur de SGC normal, qui gérait le show, qui faisait le quality control, tout ça. Donc moi j'avais d'autres responsabilités sur place, et j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai même pu regarder en 2017 les finales de la BlizzCon dans le public. Ce qui était un truc, tu vois, pour moi qui était. J'aurais jamais cru que j'allais pouvoir profiter de la finale. Surtout que c'est un peu ton produit. Trop cool. J'en ai des trop bons souvenirs, mais quand on est responsable de l'événement, c'est oublie les matchs, oublie tout. C'est tu vas manger du sandwich de caca pendant 14 jours. Voilà, c'est matin, midi et soir. Tu fais que ça, tu fais que gérer du caca, et les trucs cool, tu passes pas. Tu les à côté, regarderas en parce VOD. que on voit franchement, quand je voyais des fois sur Reddit ou sur Twitter les gens qui disaient trop cool l'événement, c'est trop bien et tout, tu te sens intouchable. Tu te dis allez, c'est le meilleur. Je refais un mois, pas de problème. On refait 3 phases de poule, on repart. Je reprends. Mais ouais, voilà, j'imagine que toi, c'était dur au début en 2016 quand il y avait des problèmes sur les événements, quand tu t'en chies sur place, tu prends cher, tu gères que des problèmes, et derrière tu te fais arracher par la communauté. Ils ont raison, parce qu'ils ont des attentes aussi, tu vois, tu comprends d'où ils viennent, mais c'est double effet, quoi. Tu es à terre, et les mecs qui sont là, ils te remettent des coups de pied dans le ventre, et t'es là, s'il vous plaît les gars, j'aimerais quand même dormir. Mais voilà, ça fait partie du jeu, donc on accepte. Bon, en tout cas, on a passé beaucoup de temps sur le MSB, mais c'est clair que c'était pour toi et même pour enfin, c'était un championnat du monde. Hein. C'est vrai qu'on a même tendance presque à l'oublier, parce qu'il y avait ce côté 2 championnats du monde par an, mais il y en a un qui va un peu plus que l'autre parce que c'est la BlizzCon. Et en 2017, il y avait un peu ce rapport BlizzCon meilleur que MSB, tout ça. Moi, j'ai toujours défendu bec et ombre le MSB parce que c'était incroyable, et le niveau de jeu l'a prouvé que c'était. Enfin, les finales l'ont prouvé là-dessus, que c'était vraiment meilleur à ce niveau-là. Et on s'en est beaucoup plus rendu compte en 2018 aussi, avec encore une fois une finale de MSB qui était incroyable. Et là, c'est surtout en 2018 où je pense beaucoup se sont rendus compte que le format de la BlizzCon était vraiment pas terrible, 2 ans coup pour coup, et que du coup, le meilleur championnat du monde, en fait, c'est le MSB qui n'a pas l'aura de la BlizzCon, et pourtant qui était bien meilleur d'un niveau qualité. Donc est-ce que tu veux qu'on passe sur la BlizzCon directement, sauf si tu as d'autres choses à dire? Juste, c'est pareil, peut-être qu'il s'est pas vu dans à l'écran, mais le Western Clash 2 à Kiev, l'événement le plus dur
qu'on ait jamais fait. En termes de, on n'avait qu'un seul interlocuteur qui parlait anglais. Tout le reste de la production parlait ukrainien. Castrus sur place, si je dis pas de bêtises aussi. C'était un truc mais de fou parce que les casteurs aussi c'était compliqué. C'était cette personne-là qui parlait anglais, elle était point de contact pour tout le monde en fait parce que c'est la seule à parler anglais. Donc même les casteurs, ils passaient par lui. Enfin c'était le mec, je pense qu'il a perdu 15 ans de vie sur les 3 jours de l'événement quoi. C'est d'espérance de vie tellement il a pris cher. Mais pour nous, ça a été super dur. Il y avait des trucs super cool. Ils ont fait des super animations, les entrées des équipes, tout ça. Ils avaient des plans super intéressants en termes de broadcast. Ils ont fait vraiment de la grosse value et Shao était responsable de tout ce qui se passait, scène et autres. Donc c'était vraiment. Shao a fait un boulot monstre aussi. Pour rappel, Shao qui était ton adjoint. En production, c'était la sauce internationale. Pour dire, le matin. Le matin, pas les répétitions, le matin du premier jour, la scène n'était pas finie de monter. C'est là que tu claques des genoux forts. On t'entend de l'extérieur. Tu te dis, est-ce que ça va passer ou pas? Et le mec ukrainien était, pas de souci, ça va le faire et tout. Ils avaient installé des grandes bâches à l'extérieur, à l'entrée. C'est des bâches, je sais pas, c'était sur les 2 côtés de la porte d'entrée du bâtiment. Je sais pas, le bâtiment faisait 15 mètres de haut. Et t'avais des mecs, mais c'est des trucs que tu verrais ça en France, enfin tu verrais jamais ça en France. T'en avais un qui tenait l'autre par la taille, tu sais, il n'y avait pas de sécurité, rien. Et l'autre, il était à moitié dans le vide en train de plaquer la bannière contre le mur. Et moi, j'étais là, d'extérieur. Je fais, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Parce que je suis pas responsable s'il meurt, mais ça me ferait chier quand même, parce qu'il est en train d'installer un truc qui rose. Non, mais juste pour ça, pas de problème et tout. Donc il y avait jamais de problème. C'était cool. Toi, c'est super cool comme attitude, hein. C'est optimiste. Non, il y a pas de problème, on va gérer et tout, mais c'est toujours géré. Ça passait, mais tu vois, ça aurait pu ne pas passer quoi. Et ça a été ça des 3 jours. Et on a eu de la chance parce que la réalisatrice, la productrice du show, elle bossait sur la compétition de chansons chaque année là. Ah, l'Eurovision? Voilà, Eurovision, pardon. Elle faisait une partie de. J'ai du mal avec le bonsoir. Elle faisait une partie de l'Eurovision. Donc, toi, elle a fait un show super correct et tout, et de ce côté-là, ça a été nickel. Mais c'est vrai que, et pour les casters, pareil, la Battle Box, ils nous avaient mis dans une salle qui correspondait pas à ce qu'on avait demandé, qui était à l'étage. La Battle Box, elle faisait, je sais plus, 100-120 kilos, donc les mecs ont dû la porter à bout de bras en haut. Enfin, il a fallu faire passer des câbles dans les escaliers pour la relier. Enfin, mais des trucs, mais c'est vraiment l'école de la débrouille, quoi. C'était l'Ukraine. L'événement nous a coûté moins cher que s'il avait été fait ailleurs, mais on sait pourquoi. Voilà. Mais il n'y a pas eu de problème majeur. Mais ça a été très formateur dans le sens où là c'était. Toi, si le reste des événements on me servait des sub 15, des sandwichs de 15 cm, là on était sur du 30. Là, c'était. On avait le droit à 15 cm supplémentaires tous les jours. Et un point supplémentaire du coup, c'est que tu avais aussi le cast russe qui était sur place, si je ne m'abuse. Oui, exact, je l'avais noté. Nouveau problème à gérer. C'était la première fois qu'on faisait le test et c'était suite à des retours de plusieurs language streams qui nous disaient, voilà, notamment vous, ça serait cool que sur place il y ait pour l'audience. Et c'est vrai qu'en Ukraine, vous avez dit, c'est même pas une option en fait, parce que si c'est pas en ukrainien sur place, il y a personne qui va venir. Ce qui est et évident. Moi j'étais un peu, je me disais la place d'Heroes en Ukraine, quand même c'est chaud pour qu'il y ait des gens qui viennent, tout ça. Et en fait on a eu, alors ils avaient pas beaucoup de places assises dans le studio, mais ça a été plein et les gens étaient super motivés. On a eu des gens de la communauté qui ont distribué des skins et tout, et la communauté apparemment était super cool. Bon, moi j'ai pas pu interagir avec eux parce qu'ils parlaient tous ukrainiens sur place, mais en tout cas ils avaient l'air tous contents d'être là et c'était cool. Et du coup, c'était. Pour eux, c'était obligatoire qu'on ait un cast ukrainien. Et quand j'avais dit donc c'était Starladder qui avait organisé ça, qui avait géré la production. Et quand j'avais dit, un cast ukrainien en plus, ça serait combien? Il me dit, mais c'est gratuit ça. Donc ça, c'était ce qui était cool aussi, c'était que le mec, et pour lui, c'était. Voilà.
le coût de la vie est tellement faible en Ukraine que le prix qu'on payait pour eux, c'était extraordinaire comme somme. Donc ils nous ont fait une super soirée, la soirée de fin, c'était vraiment cool. C'était une soirée open bar sur un rooftop de l'hôtel, toute unlimited, parce que une fête comme ça aux États-Unis, en Europe, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Là, je crois que c'était pour $3000. Tu vois. Pour plus de 100 personnes en open bar, enfin, c'est des trucs complètement aberrants. Donc, c'était vraiment. Voilà, c'était différent, mais c'était l'événement le plus dur mentalement, tu vois, parce qu'ils ils avaient leur propre système de graphique. Qui s'interfaçait pas bien avec les graphiques, le package qu'on avait envoyé, donc ils avaient tout refait, mais ils avaient tronqué des noms d'équipes, tout ça, et ça avait été chaud. Ouais. C'est vraiment. Cet événement est passé, il y avait eu du spectacle de mémoire. Oui, ça avait été. Cool. Les joueurs étaient contents aussi. Parce qu'ils avaient bien mangé, parce qu'ils avaient service 3 étoiles, c'est de la bouffe 3 étoiles pour 5 euros, donc forcément c'était super bon. Donc ils étaient tous contents de l'infrastructure, de tout. Donc ça c'était cool, les joueurs étaient contents, les spectateurs étaient contents, j'espère que les viewers étaient contents, mais nous ça a été la douille. Et c'était la période en plus qui était exceptionnelle pour l'Europe. On était champion du monde, on continuait sur la lignée, donc c'était le top niveau. À tel point que je me rappelle, moi je me rappelle, j'ai pas d'énormes souvenirs, en tout cas pas négatifs ni positifs, hein. Je me rappelle juste que l'Europe avait très bien joué, à tel point que j'avais eu des retours notamment de Méné, je l'adore Méné, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je me rappelle que l'Europe avait été un peu prétentieuse en disant, et pas que Méné d'ailleurs, hein, mais je leur avais demandé, parce que juste après il y avait l'Eastern Clash, et je leur ai demandé s'ils avaient regardé l'Eastern Clash, et les Européens, et c'est pas que Dignitas, hein, c'était vraiment tous les Européens étaient un peu en mode, on n'a pas regardé, ils sont moins bons. Du coup, BlizzCon. C'est payé, BlizzCon. Effectivement, et non mais c'était cool. Et puis pour la finale, il y avait en interne, c'était compliqué parce que c'était l'époque où John Sam avait une promotion, il était passé franchise lead. Bon, ça c'était son nouveau titre. Il était plus chef de produit. Et du coup, ils avaient embauché un nouveau chef de produit, donc il s'appelait John. Et John était venu au MSB. Et à la fin du MSB, on était tous les deux en salle de prod. Et je m'étais tourné vers lui après le 4-3 final de fou, avec l'événement, avec quasiment aucun problème technique ou autre. Et je m'étais tourné vers lui en souriant en disant bonne chance pour la BlizzCon. Et il m'a dit t'es un enfoiré parce que là le show que vous avez fait, c'est impossible qu'on fasse mieux quoi. En plus on a un format de merde, on est foutu quoi. Donc lui déjà il avait cette pression là que le MSB ça m'étonne pas de toi. Alors c'est indépendant de volonté, la finale en 7 manches tout ça. Bien sûr. C'est pas nous qui avons décidé, c'est pas scripté. Et du coup les finals on est arrivé et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour lui parce que encore une fois il avait les cartes qu'il avait en main, elles étaient moins bonnes que celles que j'avais eu moi en main parce que j'avais carte blanche quoi. Je pouvais faire le show que je voulais sans contrainte imposée. Tu sais que je t'imagine bien le faire en plus, hein. J'ai visualisé la scène, je t'ai imaginé, regarde. Alors non mais c'est bon après voilà c'était du friendly banter tu vois, oui bien sûr mais c'était évidemment juste mec tu viens d'arriver, c'était ça pareil 3-4e semaine et le mec toi quand t'arrives de l'extérieur tu vois un show comme ça tu fais ah ouais c'est ça la barre, ok donc on peut pas aller en dessous, bon bah c'est parti hein, je vais me retrousser les manches, il me reste 6 mois, on va tout donner. Donc on arrive aux finals, donc bah écoute, consécration d'une année super hein, parce que c'est vraiment on était content, l'Open Division pas au niveau qu'on attendait, que ce soit en termes de nombre d'équipes, qualité de l'organisation côté Gozu Gamers. On n'a pas renouvelé avec eux l'année d'après. Ce qui était d'ailleurs une mauvaise surprise parce que Gozu Gamers ils avaient très très bien bossé à l'époque. Tu vois, tu me le rappelais, j'avais même oublié que c'était Gozu Gamers parce que après ça a été ESL je crois, mais Gozu Gamers qui avait très très bien bossé sur les Hunter the Storm l'année d'avant. Je me rappelle même t'en avoir dit putain Gozu Gamers ils font un super boulot et c'est vrai que sur l'Open D je me rappelle de beaucoup de problèmes et pas mal de nonchalance en fait. Alors que Hunter the Storm c'était incroyable, c'était leur produit donc peut-être qu'ils y mettaient vraiment du leur, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que la première saison d'Open D je me rappelle c'était pas terrible et même nous on est en tant que
casters, on avait l'impression il y avait une espèce de mur. Enfin, c'était très bizarre. C'était très 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 bizarre. Et je me rappelle. On avait moins de temps aussi. Alors c'est parce que l'année 2017, elle était super aussi parce que c'est l'année où Shao était. Tu peux peut-être le présenter en- d'ailleurs, parce que t'en as beaucoup ouais, parlé, mais Shao, donc un mec en or. qui, sans lui, Heroes eSport, on serait pas là où on en est. Enfin, n'aurait pas eu le succès qu'on a eu et Et qui enfin est une toutes les personne toutes les super wins qu'on a eu, gentille en toutes les plus. belles choses qu'on a faites. C'est un tueur. Donc c'était quelqu'un qui était dans mon équipe. À la base, il était coordinateur e-sport, mais partagé entre toutes les franchises. Et de fil en aiguille, je crois que c'est janvier 2017, il a commencé. Il était 100% sur Heroes of the Storm. Donc on était un peu, donc c'était super cool pour moi parce que je suis passé de single rider à, on était en équipe. Voilà, on était deux, donc un peu plus de temps cerveau pour faire d'autres trucs. Et vraiment, voilà, un bosseur de fou, Une personne gentille en une plus. Hein. attitude de fou, super gentil, super de can-do quoi. On veut faire un truc, ouais, pas de souci, on le fait. Pas jamais de réserve, toujours dans le on avance, on produit le meilleur pour les gens. Et c'est vrai que même l'année 2017, on était quand même un peu, c'était la première fois qu'on avait ce nouveau format. Il y avait les événements. On était un peu étiré quoi, on était fin, on avait beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que l'Open Division, encore une fois, C'est passé malheureusement, outre. Ouais, ouais, voilà, bien sûr. priorité sur le contenu premium HGC, et du coup, ben, c'est un peu, l'Open Division, on a un peu souffert, et aussi, ben, dans l'appel d'offres, Goji Gamers, justement, dans la réponse d'appel d'offres, mettait en avant tout ce qu'ils avaient fait pour la communauté, notamment Enter the Storm. Donc, il y avait tout ce passif-là qui, à la base, nous donnait confiance et nous disait, bah, on va partir avec eux, ils savent ce qu'ils font, ça devrait bien se dérouler. Et malheureusement, pour des raisons diverses et variées, je m'en souviendrai même plus, c'est peut-être de leur faute, de notre faute aussi, sur peut-être des choses qu'ils attendaient de notre part, du soutien ou autre que Blizzard n'a pas fourni, faute de moyens. Et ben ça n'a pas eu le succès escompté, donc c'est un peu escompté, donc c'est un peu dommage. C'est des choses pareilles, on apprend de nos erreurs, on a changé l'année d'après, et d'ailleurs l'année d'après, Shao était le principal interlocuteur pour l'Open Division, en plus de ses responsabilités AGC, mais je lui avais donné les pleins pouvoirs sur l'Open Division, donc que ce soit sur le format, les relations avec les partenaires, tout ça, c'était lui qui était en charge de ça et qui s'occupait de ça. Je sais qu'il y avait eu des problèmes de format sur la première année. Mes souvenirs sont flous. Mais je me rappelle qu'il y avait eu des soucis de format aussi sur la première année, contrairement à la deuxième. Mais même pour nous, je pensais au All-Star, tu vois, le décalage aussi avec la montée de niveau en HGC, avec l'Open Division, c'est vrai que c'est pas qu'on y allait à reculons, mais c'est vrai que quand tu passes de HGC Corée à GCU à Open Division, c'est vrai que d'un point de vue commentateur, t'es un peu en mode. Tu sais pas trop en fait sur quel pied danser. C'était très 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 étrange. Et au final, moi je me rappelle, en tout cas personnellement, hein, chaque commentateur vit le truc différemment. Mais moi je me rappelle que je m'étais dit, le problème c'est que je me frustre. Si j'attends un niveau trop haut, je me frustre. Et c'est pas agréable comme cast. Du coup, je m'étais dit, je vais beaucoup plus la jouer dans le fun en fait. Enfin, plus dans le fun, moins peut-être être un peu plus didactique et profiter de ça pour être un peu moins dans le vraiment très sérieux et vraiment justement essayer de varier. Ça changeait aussi un peu la manière de commenter. Je me rappelle la fin d'Open Division où il y avait des pauses comme pas possible parfois parce que les joueurs qui jouent, il y avait des joueurs qui n'avaient pas des grandes installations. Donc je me rappelle avoir mis, peut-être que t'aurais pas aimé, mais j'avais mis des... Il est possible que j'ai mis peut-être des reportages animaliers à certains moments. C'est avec la pause d'une heure, voilà. C'était. Mais Après voilà, c'était administré par Gozu Gamers, donc c'est difficile aussi pour eux parce que ils ont pas le, c'est pas bizarre qui, tu vois, dit ils avaient pas le, ils avaient pas les pouvoirs sur imposer des décisions de règlement ou de mettre des pénalités, des choses comme ça. C'était quelqu'un de bizarre, donc s'il y avait un problème, fallait contacter quelqu'un chez Blizzard pour avoir la validation. Et encore une fois, quand on fait un truc pour l'Open Division EU ou NA, ça veut dire que ça impacte forcément l'autre. Ouais, Parce que c'est toujours des programmes globaux et on a toujours cette approche globale qu'il y a un règlement pour tous. On fait plus de choses. C'était un des reproches qu'avait fait Matt en 2016, parce que tous les regional NA étaient en BO3. Et moi j'étais arrivé, c'était idiot de ma part, mais
parce que j'avais pas compris justement la portée globale du truc, mais j'étais arrivé et j'avais dit C'est de non la merde. mais c'est mort, les finales en BO3 c'est C'est de la merde. not on my watch, c'est bon, on passe en BO5. Et du coup, Matt il m'en avait voulu pendant un bout de temps parce que il disait mais d'où tu décides que tu passes en BO5, tout le reste des régions c'est BO3 et toi t'arrives, tu débarques et tu fais ah, BO5 c'est bon, fuck it. Donc voilà, c'est une fois qu'on l'a compris, qu'on est inscrit dans un truc qui nous dépasse, que c'est global, bah, on s'adapte. Mais c'est vrai que c'était voilà, c'était l'Open Division, ils n'avaient pas les armes pour pousser, pour faire les pénalités, tout ça. Donc c'est un modèle qui au final, un peu de notre faute aussi, peut-être tu vois dans l'appel d'offres n'a pas été assez spécifique, on n'avait pas prévu certains cas de figure. Et du coup ça c'est un petit peu parti en javel. Alors du coup, est-ce que tu veux parler de la BlizzCon maintenant ou on passe direct à 2018? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur 2018 aussi. Ouais, non, je pense que la BlizzCon, à part. Non, ça s'est bien Je peux peut-être passé. juste rappeler le contexte de la BlizzCon 2017. 2017, donc victoire MVP Black, qui... Je sais plus s'ils avaient le tag Genji à ce moment-là. Je crois que c'est après. Donc MVP Black, champion du monde, si je ne m'abuse. Parce que Ballistics c'était en 2016. Donc c'était L5 Ballistics l'année dernière. Donc il me semble que c'est MVP Black. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Et pour ce qui est de 2017, le reveal c'est à l'extra 2016. La BlizzCon 2016 ça avait été Varian Ragnaros avec Teasing Zul'jin. 2017 c'est Hanzo Alexstrasza, ou je confonds d'année. Je ne sais. Il me semble Ouais, je crois que c'est ça, ouais. parce que 2018 c'est Avec la Orphea. fameuse, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, C'est ça. 2017. Et Ouais, de mémoire. 2016, non 2015 pardon, Greymane, Shogal, Lunara. Ouais c'est ça, je crois que c'est ça. Eh bien on peut passer à l'année 2018 où il va y avoir beaucoup de Alors attends, changements. avant, il y a Vas-y, quand vas-y, même un pardon. truc. Pardon. Parce que on se retrouve début septembre, un peu avant la BlizzCon, parce que c'est un peu ça se superpose un peu. C'était mi-novembre. Mais on fait la réconciliation du budget, donc en fin d'année, tu regardes. Où est-ce que enfin, régulièrement, tu fais des points de budget pour Ah bah savoir oui, les je suis dépenses con, oui. versus. Oui, j'ai oublié quelque Bah, chose, oui. quand même, bon, ça me ferait mal au cœur. Oui, j'ai oublié, oui, Et, pardon. et donc, c'est pour ça que je tease un peu tout à Oui, l'heure, tu as mais bien raison, du tu as coup, bien raison. on s'était bien débrouillé avec Kiev, avec le MSB aussi. Sur tous mes événements, j'étais en dessous du budget par rapport à ce qui avait été alloué. Donc, je suis arrivé vers Sam, la bouche en cœur, et je lui dis tu te souviens le deck que je t'avais montré, Nexus Game j'étais un team player, voilà, on a fait choses bien. Est-ce que peut-être alors, bon, elle me dit ok c'est bon, validé, tu peux faire ton Nexus Game. Tiens, prends. Par contre, t'auras pas trop de soutien. Et puis il m'avait donné un budget, on va dire beaucoup moindre que ce que j'avais économisé. Mais il m'avait donné quand même un budget, voilà, je pouvais faire des choses avec. Donc on est en septembre-octobre et puis on se regarde avec Chao et puis on dit c'est le carnage là quand même. C'est quand même sacrément le carnage. On est déjà bien occupé. Se rajouter un truc par-dessus. Donc idiot encore. Voilà, je m'étais engagé. On fait Nexus Games auprès de Sam. Je me suis dit bon bah maintenant faut régler le problème. Donc je vais voir mon manager. Je dis oui, un petit stagiaire, bon, gentil. Donc c'est pas un stage comme on l'entend dans les entreprises classiques, c'est ce qu'on appelle chez Blizzard un assignement temporaire. TA, donc c'est quelqu'un qui est détaché d'un autre département où il y a moins de charges de travail et qui débarque dans un D'accord. autre département pour apprendre un nouveau boulot. Et comme ça, bah, entre guillemets, c'est très réducteur, mais il n'est pas payé à rien faire dans notre département. Il vient combler, voilà, il y a une surcharge de travail dans un département. On peut la quantifier sur une certaine durée, donc il vient en aide à ce département-là. Donc, c'est validé. On me dit, ouais, on va essayer de te trouver. Ils me disent, t'en as besoin pour quand? Je dis, bah, pour la semaine dernière. Donc, non, mais tu déconnes. Bah oui, je vais faire valider le programme là, donc voilà. Donc, on fait le truc. Mon manager, parce que j'avais changé de manager entre temps, mon premier manager qui était toujours dans le département, me regarde et il me dit, tu regrettes déjà? Je dis, non, non, pour l'instant, t'inquiète, pas regretter. Donc c'est parti. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait quelqu'un de la franchise StarCraft, le manager de la franchise StarCraft, il avait pris lui un coordinateur en assignation temporaire, et du coup il avait des profils de candidats qu'il n'avait pas pris.
mais qui avait postulé pour l'autre truc. Donc j'ai pris les 2 candidats et en fait j'ai fait un entretien et en fait le premier mec, je fais un entretien et il me dit est-ce que ça s'appellerait pas Nexus Games? J'étais mais comment tu sais ça? Et en fait sur l'intranet on avait créé des pages dans notre sous-section machin, mais on les avait pas créées en protégé. Mais tu vois, pour moi il y avait rien de secret, c'était pas grave Mais le mec avait fait ses travaux à la maison, ses devoirs à la maison, il était allé chercher de par lui-même pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un coordinateur sur une courte durée. Donc du coup, il débarque comme ça en entretien, il me dit ça, dans ma tête, je fais, bah, c'est bon, t'as le poste, mec, t'as tout compris, tu sais ce qu'il faut faire. Donc on l'a pris, c'était Francesco. Oui, c'est l'italien, le coordinateur italien, voilà. de ça. Qui était italien effectivement, et pareil, super attitude, qui était là, très gentil pour abattre du truc. J'ai eu que des bons rapports avec vous trois en fait. Alors lui il est arrivé, et j'ai dit par contre je te le dis, tu vas arriver, c'est sauce directe. Il n'y a pas, il y a pas de baptême du. On va pas te mettre les roulettes. Hein. C'est directement, c'est BMX de descente, tu pars à 200 à l'heure et voilà, ça va piquer. C'est pas le baptême du feu, c'est volcan. Pas de souci, donc ok, donc il débarque. Parce qu'il était à Cork lui en Irlande, donc il débarque en France. Et voilà, on le met dans le bain et c'était début octobre et je disais par contre voilà, je te fais 1 semaine et demie, 2 semaines d'onboarding, donc d'apprentissage tout ça. Mais après je me casse à la BlizzCon. Donc en fait on va être en horaire décalé et une grande partie de ta journée tu vas être en solo. Bien sûr j'avais parlé à mon manager et ils étaient là en soutien s'il y avait des questions, mais je lui ai dit tu vas prendre la sauce, ok, pas de souci. Et donc du coup, les Nexus Games, une grosse partie du travail préparatoire était gérée, moi, depuis les US, avec Francesco qui bossait beaucoup, et on avait un point tous les jours où je me levais pareil tôt le matin pour qu'on ait 1 ou 2 heures en commun tous les jours pour qu'on puisse discuter des Nexus Games. Donc on avait mis en place le règlement, il fallait parler avec l'équipe légale qui valide. Quels étaient les critères de sélection, le format, tout ça. Donc tout ça, on avait essayé de déblayer au maximum en amont avec Chao, Francesco et moi-même. Au maximum, on a fait les trucs. Mais par contre, il y avait tout le travail de sélection. Donc, parce que c'était basé, alors on était assez vague dans le truc, mais la sélection était basée sur 2 critères principaux. Le classement ladder et le nombre de reports ou de sanctions sur le compte. Parce que je voulais pas qu'il y ait des gens toxiques dans le programme. Donc il y a des gens qui étaient très bien classés dans le ladder qui n'ont pas pu participer parce qu'ils avaient eu trop de problèmes par le passé. Voilà. Donc, mais ça je l'avais pas dit. Pareil, c'était jamais mentionné dans les communications officielles. Mais j'avais pas de volonté de faire des programmes pour des gens qui sont toxiques. C'était un programme qui était interdit aux joueurs de SGC. C'était vraiment pareil un test run et l'idée c'était de faire un truc européen et mon idée c'était de faire un truc global derrière et Sam était partant si ça marchait bien et qu'on avait du budget l'année après, on partait sur un système global avec du offline, avec des joueurs en présentiel, avec un meilleur système pour élire les joueurs, avec potentiellement un coach qui est élu par la communauté. Enfin, on avait déjà posé pas mal de trucs, comme j'ai dit, on avait préparé la monétisation du programme sur ok, on va faire des items en jeu, de la cosmétique en fonction des pays, des sprays, des choses comme ça. On va préparer des trucs qui permettront de faire gonfler le price pool et une partie de l'argent repartir à l'équipe de dev pour compenser les coûts de développement. Donc tout le business model a été posé, donc il y avait beaucoup de trucs qui étaient posés. Et Nexus Games c'est pareil, j'ai contacté ISL et ils m'ont dit c'est pour quand? Je dis c'est pour très bientôt là. Il m'a dit je vais voir avec le bureau anglais s'ils ont de la place dans le studio, et ils ont été disponibles dans le studio. Et on a monté ce projet là, c'était 2-3 personnes quoi. Mais finalement il n'y avait pas eu les cosmétiques in-game par contre. Ça avait pas pu non, se faire. on n'a pas eu c'était pour du coup vu qu'on avait déjà pas de temps, parce que les temps de dev c'est élevé pour sortir autant d'objets pour chacun des pays. Est-ce que tu peux le rappeler d'ailleurs? Parce qu'il faut faire les objets une fois que tu sais quelles sont les équipes. Tu peux pas dire on va faire des objets bulgares, puis s'il y a aucun joueur bulgare qui est dans le top du ladder, en fait t'as fait tous ces trucs pour rien. Donc la fenêtre de tir elle était trop petite pour faire un truc évoluer, et c'est toujours l'histoire de tu rampes, tu marches et tu cours. Il faut commencer par ramper.
Donc on faisait un truc un peu low-key au début, c'était la volonté. Si ça marchait bien, qu'il y avait de l'engouement, parce que c'est pareil, tu vas pas investir des millions. C'était pas mon objectif d'investir des millions pour me dire si personne n'en a rien à faire et qu'au final un programme basé sur des pays ça intéresse personne, et ben ça va être un gros coup d'épée dans l'eau. Si on peut faire des économies, je préfère faire des économies. Donc c'était un test avec un tout petit budget, on l'a fait. Franchement, je suis pas mécontent du tout. Ça s'était bien passé, hein, de mémoire, hein. Voilà, Il y avait juste eu des dramas sur les Ouais, sélections. vas-y. Il y avait juste eu des dramas sur les sélections. Je me rappelle de l'Allemagne et de la France notamment, où il y avait eu beaucoup de polémiques, on va dire, concernant les joueurs. Surtout l'Allemagne d'ailleurs, il me semble. Où l'Allemagne, finalement, les joueurs, il y avait une histoire comme quoi les meilleurs n'étaient pas vraiment pris. Il y avait il y avait eu des trucs. Bah après, c'est toujours le problème avec les joueurs, c'est que c'est pas. Parfois, ça se passe très bien. Et Et quand on n'a pas été clair aussi sur la sélection, parce que les toxiques, pour eux, ils sont jamais toxiques, donc ils comprennent pas pourquoi ils sont pas sélectionnés. C'est oh là, il y a un problème là. Normalement, je devrais être top 1 Et dans puis votre truc. lui, Là. il sort d'où? On le T'es connaît top 1 de la pas. toxicité, mec, en ouais. France. Ouais, même limite c'est européen. T'es numéro 1 toxique Europe, t'as le plus de reports et machin, mais tu vas me dire non, mais c'est mes mates, c'est tous des cons. Franchement, C'est de leur faute si je suis là. mes calls, tout se passe très bien. C'est vraiment voilà, c'était alors et puis on a eu d'autres soucis en interne aussi, ce qui m'a rendu fou, mais on fait la sélection. On avait établi, donc c'est l'équipe Business Intelligence qui nous avait sorti les stats parce qu'on demandait donc un classement, c'est des données auxquelles nous on n'a pas accès, de savoir qui est le top du ladder, les points, tout ça, et le nombre de reports. C'est des données de joueurs, donc c'est confidentiel en fait. Il y a que les personnes pas assermentées, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont accès à ces données sensibles. Parce que c'est un peu le GDPR, la RGPD. Déjà à l'époque, c'était considéré comme des données sensibles. Donc tout le monde n'y a pas accès. Donc ils nous sortent ça sans nous donner les infos sensibles. Et donc on a notre sélection. On commence à envoyer des emails. Francesco envoie des emails aux joueurs. Donc il avait préparé tous ces templates pour envoyer juste en changeant de nom, tout ça. On envoie et puis je sais plus quelle équipe nous dit mais c'est pas normal. Nous on devrait être mieux. Puis je dis non mais c'est encore un truc de toxique ça. Francesco il me dit ça un matin, voilà, c'était 8h du matin, j'étais à l'hôtel. Je fais non mais c'est bon, parce que c'est encore des toxiques qui vont nous dire non mais je suis blanc comme neige, c'est pas possible, j'ai jamais traversé au rouge, non c'est pas moi, bon. Je dis vérifie avec la BI et il me dit non mais ça a l'air d'être clean, nombre de reports et tout, je regarde le truc, je fais putain mais c'est quoi ce bordel. Et puis ça continue, je lui dis non mais mets ça de côté, on verra quand je reviens, c'était vers la fin de la BlizzCon. Entre temps, au truc qu'on n'avait pas prévu aussi, mais débile, mais tous les joueurs on les contacte avec leur adresse email qu'ils avaient rentrée dans le jeu, et on l'avait dit dans l'annonce, mais soyez bien sûr que vous avez mis à jour votre contact. Le truc que profil, personne ne lit. pour qu'on puisse vous contacter si vous êtes pris. Bon bah il y a des mecs qui ont jamais répondu. Alors que dans l'email c'était marqué, on payait à tout le monde ce qu'on appelle une appearance fee, c'est-à-dire que tout le monde avait un cachet en tant que joueur. Tout le monde recevait un cachet, c'était pas énorme, je sais plus, c'était 300, 400 ou 500 dollars, je sais plus. Peu importe, c'était pas très élevé. Mais tu vois, du coup tu te dis bon bah pour un mec qui fait la solo queue, pourquoi pas quoi. Il peut être content il fait 2-3 matchs, il prend ses bifetons et puis s'il veut vraiment faire carrière, peut-être il a une chance de se faire repérer par des équipes. Voilà, c'était un autre tremplin, tu vois, autre que l'Open Div. Et puis en fait, il y a des mecs qui ont jamais répondu. Même un pays entier qui n'a pas répondu. Tous les mecs qui contactaient et personne répondait. Je disais à Francisco, relance, qui relançait. Il essaye de voir avec le support client, se dire est-ce qu'on essaierait pas de les contacter en chat en jeu. Je fais oulala, mais ça toi c'est super borderline parce que on n'est pas censé avoir le contact et tout. Donc on essaie de trouver des moyens, tu vois, pour dire non mais si moi il me disait non mais si moi je les ajoute comme amis et qu'ensuite je vais leur parler, tu vois. Pas salut, direct, c'est Blizzard. C'est la merde, ça sent le pâté. Passe-moi ton mot de passe. Et donc en fait il y a des pays qu'on a dû éliminer qui auraient dû être qualifiés et qui n'ont jamais répondu. Ou des pays où il y avait 4 mecs. Et il n'y avait pas de 5e qui répondait. Donc on était là, bah les gars, désolé. Si vous les connaissez pas, nous c'est impossible de les contacter, ils répondent pas, donc c'était mort. Donc ça a été, il y a des équipes comme ça qui avaient un peu les boules. Et puis il y a eu aussi un autre souci, pareil qui n'était pas public, mais donc l'équipe je sais plus le pays qui nous dit c'est le caca. Un jour je descends à l'étage de Business Intelligence et je dis mais je comprends pas.
pourquoi dans la liste que tu m'as sorti, les mecs ils sont pas devant là. Enfin, explique-moi, je dois être con, je veux juste comprendre qu'est-ce qu'est pas ça. Et regarde, il fait ah non mais parce que là, toi tu regardes que la solo queue, mais nous on a mis la Team League aussi. Je regarde, c'est une blague. Non non non. Je fais non mais ouvre l'email. Donc ouvre l'email et tu sais dans ce qu'on avait demandé, nous c'était classement solo queue. Je fais c'est pas bon là. Michel, on a un souci là. Faut faire quelque chose. Oui, il s'appelle pas Michel, les gars. Mais, Tu et précises du coup, il bien. me fait oh, vous me faites chier. Donc il refait l'extract. Il change les paramètres. Il change l'extract. Dieu merci. Les autres équipes c'était bon. Tu vois, elles étaient encore qualifiées et tout. Il y avait que cette équipe là qui changeait. Et du coup, vu que cette équipe là, on les avait déjà contactés, ils avaient déjà dit oui. Francesco il me regarde et il fait qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, le mec il est stagiaire. Tu les contactes in-game. Salut, tu n'es pas pris. Les deux yeux partent dans les sens opposés quoi. Je comprends pas. Oh, Ma vie s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis bah écoute, une seule solution. On va les payer. On leur dit désolé, on a fait une erreur d'appareillement. Vous auriez pas dû être qualifié, mais on va les dédommager. Donc en fait, ça nous a coûté, je sais plus combien de x5 quoi, le coût de chacun x5. Et quand je parlais tout à l'heure d'imprévus, des trucs qui sont pas, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là, bon, c'était un petit montant, mais on aurait pu faire une erreur sur un truc beaucoup plus élevé. Imagine toutes les équipes étaient foutues, bah on aurait dû payer. Je sais plus, c'était 16 de mémoire, 16 équipes x5, le prix ton budget, est remboursé. Ton budget, la fierté du budget qui voilà, c'était terminado quoi. Là, je préparais, tu vois, à mettre des haillons et aller quémander dans les couloirs de Blizzard d'un budget d'un autre Nexus Games. Pour Nexus Games, s'il vous plaît. Pour Bobby. non mais c'est voilà, donc il fallait. Donc voilà, c'est des trucs pareils, tu vois, dont on parle pas, mais c'est des petites erreurs, des petites incompréhensions, tu vois. La personne qui a reçu la requête, elle a pas compris exactement ce dont on avait besoin. On n'a pas fait de réunion, c'était juste un email, et puis ben voilà, des fois le besoin il n'est pas bien compris, il y a une petite erreur, des fois c'est une somme ridicule comme là, et des fois ça a des conséquences beaucoup plus importantes. Une entreprise standard en somme, où un mail n'est pas compris, etc. Sauf que la différence avec du téléachat ou je sais pas. Une boîte, on va dire régulière de service ou autre, bah là c'est vrai que directement les joueurs eux sont la tête dans le, j'ai envie de dire la tête dans l'eau, et c'est vrai que on a tendance parfois à oublier toutes ces contraintes, mais c'est juste le monde de l'entreprise normale en fait, hein, tout simplement. Du coup Nexus Games, toi t'avais eu des retours, parce que moi perso après là mais perso ça avait été vraiment très sympa malgré tout à suivre. Je sais que nous dans la communauté ça avait été disons qu'il y en a qui avaient été très rapides en jugement, étant donné que c'était des joueurs qui ne se connaissaient pas, pas une équipe montée pour l'occasion. Il y avait forcément des déçus, il y avait forcément des incompréhensions. Mais personnellement, en tant que commentateur, moi c'était impressionnant. Moi qui viens du sport, du monde du sport, tu vois, j'ai grandi avec Thierry Roland, pouvoir dire les Lusitaniens face aux... je sais pas moi, face aux Scandinaves, c'est quelque chose, tu vois, c'était incroyable. Non, moi aussi, j'étais à fond dans le truc. Je me souviens parce que j'avais fait les phases de poule. C'était moi qui étais allé au studio. Et pareil, parce que Chao montait en compétence et je lui ai donné de plus en plus de responsabilités, je l'avais laissé les playoffs. Je lui avais dit, c'est toi qui partiras, tu es responsable de l'événement. Voilà. Moi, je suis off ce week-end-là. Et samedi, je suis avec ma copine, on fait des courses. Centre commercial, et je reçois un appel de Chao, tu vois, sur WhatsApp. Je dis, c'est bizarre. Je lui ai dit, je suis off. Et il me dit, ouais, Fabien, panique pas, mais on a coupé le broadcast. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, je sais plus ce qu'il y avait. Je crois qu'il y a eu une mise à jour. Il y a eu un truc. Et il y a des matchs le broadcast a été coupé, voilà, de mémoire. Mais du coup, il était un peu en panique, tu vois. Je n'en veux pas. Il se disait, putain, Fabien, il est en train de regarder. Il va m'envoyer il va m'envoyer sur le production document. Il va me faire des retours complètement fous. Mais non, j'étais complètement off, quoi. Vraiment, j'avais même pas regardé. J'avais prévu de regarder les VOD, les replays plus tard. Et du coup, quand il m'a appelé et tout, je lui dis, t'inquiète pas, Chao. Si la décision t'as pris de couper le broadcast, c'était que c'était la meilleure décision.
je te fais confiance. Débrouille-toi sur place si t'as besoin de moi, que je me connecte ou machin, qu'on discute ou tu me dis. Mais ça va bien se passer. Et au final, il m'a dit non, mais c'est bon, on gère, t'inquiète. Et puis le lendemain, ça a repris de manière normale. De mémoire, je crois que les matchs ont été joués offline, sans broadcast, pour pas qu'on prenne du retard sur le planning. Mais voilà, ça s'était arrangé parce qu'il y avait une mise à jour, pareil, tu vois, le truc. Pourtant, en interne, ils étaient au courant, mais il y a eu un problème serveur ou une mise à jour qui a été faite à ce moment-là et ça a tout fait péter. Voilà, parce que à chaque fois, il faut se dire qu'à chaque événement offline officiel ou même pour les SGC, les comptes sont fournis par Blizzard. Et donc on customise des comptes sur lesquels on applique une licence particulière qui permet d'accéder à tous les skins, d'avoir tous les skins en jeu et tout le contenu, parce que pour pas que les gens repartent de zéro, puis on va pas s'amuser à faire un rename à chaque fois, à changer le nom du compte à chaque fois. Et puis c'est même pas trop autorisé parce que c'est normalement, c'est oui, on possède le compte Blizzard, mais c'est quand même les infos personnelles du monsieur. Donc, tu vois, s'il veut changer son pseudo, c'est son droit à lui, pas au droit de Blizzard. On ne le change que dans certains cas, quand c'est un nom qui est une insulte ou un truc raciste ou machin, ça, on a le droit de changer. Mais sinon, de manière générale, on laisse les pseudos. Donc, on n'allait pas s'amuser à changer tous les pseudos des gens en fra.mascarade, fra.quelque chose. Donc, on a créé des comptes uniquement pour l'événement. Enfin voilà, c'est pareil, c'est des choses que j'ai oublié de mentionner, mais il y a toujours quelqu'un qui va mettre à jour tous ses comptes à chaque fois. Et donc c'était chez nous, c'était John Harry qui s'occupait de ça et qui tous les gros événements, ça peut paraître marrant, mais bon, quand t'as 12 équipes x5 plus des comptes de backup, plus les comptes pour les observateurs, enfin voilà, ça fait 150 comptes à mettre à jour et à créer manuellement et machin, et à créer un mot de passe pour chacun des comptes. Enfin voilà, c'est un truc, ça prend un peu de temps quoi. C'est des trucs pareil qu'on oublie. Sachant qu'il pouvait y avoir des soucis parce que comme le compte a accès à tout, il y a eu des sortes de leaks, on va dire, avec des montures qui n'étaient pas encore disponibles sur ces comptes-là, et du coup on pouvait les voir et on a eu des infos parfois sur ce genre de choses. Mais du coup globalement, toi du côté de Blizzard, les Nexus Games, succès ou flop? Succès, la communauté, le département communauté super content de l'engouement qu'il y avait derrière, malgré les petits pépins et tu vois, la préparation qui était ce qu'elle était, parce que la timeline, encore une fois, elle était complètement folle et on n'avait pas beaucoup de temps et c'était en parallèle de la BlizzCon. Donc, comme je l'ai dit, vu que c'est un trou noir, Oui, il y a très peu de soutien. C'est la période de vacances. Pour ça. Parce que quand tu reparles des line-up, je vais faire juste un point là-dessus, c'est vrai qu'on l'a su dès le début, avant même, qu'on avait parlé des cas de figure. Qu'est-ce qui se passe si les 5 meilleurs joueurs, par exemple, de France, c'est tous des assassins? Ça veut dire que t'as 4 mecs qui vont être off-roll, tu vois, et on le savait, mais on n'avait pas le temps en fait de mettre en place un système où tu vas sélectionner le meilleur tank, le meilleur support. C'était pour la business intelligence, c'était irréalisable. Et puis sur certains pays européens où il y a moins de niveaux, tu vas peut-être aller, tu vois, ça va aller chercher pas dans les tréfonds, mais assez bas dans le ladder. Et en fait, peut-être que le top 5 assassin il est meilleur support en off-roll que n'est le top 1 support qui est même pas master, qui est low gold en Bulgarie, j'en sais rien, j'invente. Mais voilà, donc toutes ces questions-là, on en avait parlé et à chaque fois, on prend des décisions. Donc c'est pas du hasard, c'est des choix conscients. Après, les gens peuvent être d'accord ou pas avec ces choix-là, mais c'est des cas de figure et il y a toujours voilà, ce que tu veux atteindre. Attends, je vais y arriver, ce que tu veux atteindre et puis la réalité, et t'essayes que ça se rapproche le plus possible, mais des fois, les contraintes de temps, d'argent, d'investissement du reste de l'entreprise ne permettent pas d'atteindre ce que tu t'étais fixé comme objectif. Donc, mais voilà, mais très bon retour en interne. Et Sam m'avait dit, écoute, c'est du budget l'année prochaine qui reste comme tu l'as fait. On pourra même voir pour augmenter le budget. Il m'avait même demandé une cotation pour un projet mondial. Mais le problème, c'est que le projet mondial avec des joueurs en offline, c'est beaucoup très plus cher. Ouais, oui, c'est le modèle Overwatch World Cup. Et ça veut dire que tu as des événements qui sont à travers le monde parce que tu vois, faut que tu amènes tes joueurs sur place. Parce que tu peux pas faire jouer en ligne l'équipe Amérique contre l'équipe bulgare. En termes de ping, c'est pas jouable. Donc il faut forcément que les joueurs soient offline dès que tu passes en mode monde. Et ça a un coût tout de suite faramineux à ajouter, quoi. Et donc du coup, il fallait un budget que même avec toutes les économies que j'avais fait au cours de 2017,
je Oui, n'aurais pas tu pu n'aurais pas pu donc attendre. Ouais, c'était logique. même pas, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu faire les Nexus Games Monde et puis ça aurait été too much. Je pense qu'on serait allé droit dans le mur si on avait voulu faire un truc global dès la première année vu le peu le temps qu'on avait. Avec les time zones différentes, tu vois, va t'amuser parce qu'il faut des intermédiaires quand c'est une langue non, enfin une langue non européenne parce que bon, tu peux dire que le bulgare il arrive à peu près à comprendre l'anglais, mais le coréen, tu le mets devant l'anglais, Kizako quoi. Mais Donc il beaucoup de aurait fallu Coréens ne savent passer pas par parler en Blizzard anglais. Corée pour faire la communication avec les joueurs. Enfin, ça aurait été, tu vois, une folie sans nom. Donc c'était irréalisable vu le temps qu'on avait. Moi, je me rappelle de mémoire, c'est vieux, mais je me rappelle que les audiences étaient là. Ce qui m'avait déçu, c'était plus l'engagement français, parce que bah, Heroes, c'est vrai que Heroes traîne une mauvaise réputation depuis sa sortie, et même avant sa sortie en fait officielle, boudé par des joueurs de League of Legends qui veulent défendre leur jeu, donc faut cracher sur la concurrence, pareil un petit peu avec Dota. Et c'est vrai qu'Heroes, bah, du coup, a toujours été un peu montré du doigt, et c'est vrai qu'en France, il n'y avait pas eu beaucoup de soutien de la part de la presse ou des influenceurs extérieurs concernant le Nexus Games. Mais je me rappelle de très très bonnes. Moi, mon grand souvenir, c'était Kirwa sur sa Tracer pour l'équipe de France, qui avait été impressionnant, qui avait été bluffant. Ouais. Lui et Danatan qui avaient vraiment soulevé l'équipe de France à cette époque-là, ça avait été assez impressionnant. Mais la France n'avait pas été assez loin malheureusement. Mais ça avait été. Demi, non? Demi contre la Suède, non? Ouais, C'est pas ça? demi contre la Suède, je crois, ouais. Elle n'avait pas été en finale malheureusement, mais c'était déjà une bonne chose. Du coup, bah, si Vu les caractères de l'équipe, ouais, ouais. Je le savais aussi, tu vois, hein, quand j'ai vu la line-up au début, je dit bon bah voilà, super. Va falloir essayer de mettre de l'eau dans le vin les gars, mais bon, enfin, j'ai eu aucun contact avec aucun membre de l'équipe puisque on fait pas de favoritisme, donc toutes les équipes ont le même degré d'information, mais dans ma tête je me disais ben, toi, c'est là on pensait pareil, on avait envisagé coach, tu vois, pour les éditions suivantes. Je me serais dit que là, peut-être un coach, tu vois, qui aurait pu aligner un peu tout le monde et calmer un peu pas forcément les égos, mais les caractères de chacun, ça aurait pu être plus profitable pour l'équipe. Après voilà, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et puis pour tout ce qui est de la partie promotion, c'était volontaire aussi de notre côté. Vu que c'était un essai, on voulait pas faire, tu vois, les trompettes, Bien sûr, bien sûr. grosse annonce dans la presse, tout machin, pour un truc où il y a au final que 16 Oui, équipes c'était européennes, où il n'y a le pas de joueurs sur laboratoire. place, tout ça, tu vois, c'était low-key comme événement, donc on voulait pas créer de mauvaises attentes ou d'attentes trop élevées de la part de la communauté, et quand ils se retrouvent devant le broadcast, ils font mais en fait c'est 3 Playmobil dans un lavabo, leur truc, qu'est-ce que... Donc voilà, on s'est dit on commence petit. Et si vraiment on a l'opportunité de faire une saison 2 et une deuxième version, on verra les choses en plus grand, on demandera plus de soutien, on changera peut-être le timing pour pas être en même temps que la BlizzCon et pour avoir plus de ressources du reste de l'entreprise. Voilà. On pensait déjà à comment on allait faire de manière plus intelligente l'année d'après. Alors, je pense qu'on peut, pour la transition, bah, tu l'as très bien faite. On peut peut-être passer à 2018, sauf si tu vois Ouais. encore quelque chose à rajouter. Non, non, c'est 2018, énorme changement. Ouais. Avec l'arrivée du coup notamment de... Bah, c'est l'un de tes bébés, c'est le Regional Stream européen. Puisque bah, les chiffres, l'audience européenne ne fait que grimper au final, ne faisait que monter, avec de plus en plus d'influence, d'impact. Je crois que le numéro 1 était la Russie, si je ne me dis pas de bêtises. Et ensuite, un peu plus de 1000 de mémoire en moyenne, hein, tout le temps des averages à 1000, quelque chose comme ça, ouais. Et, Je crois. et c'est qu'une moyenne, parce que du coup, imaginez que les pics, eux, étaient bien plus hauts. Et ensuite, ça se battait entre l'Allemagne et la France pour savoir qui était deuxième. C'était souvent au coude à coude, sachant que les streamers allemands étaient là depuis plus longtemps. Nomi, par exemple, qui avait fait ses armes sur StarCraft, etc. Donc, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et je vais te laisser nous en parler un petit peu pour l'arrivée de 2018. Ouais, alors 2018, déjà aussi, la particularité, c'est que j'avais bien apprécié l'idée du Player Summit qu'on avait fait Donc, le pour sommet des joueurs. 2017. Voilà, ça. Et j'avais aussi pris en compte les remarques de certains regional stream qui m'avaient dit on aimerait bien plus de temps face-to-face avec les joueurs. Je sais pas de Donc, qui tu parles. voilà, moi non plus, je sais pas de qui je parle. Et du coup, bah, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, bah, on va faire un summit européen. Et puis en fait, on va ramener tous les regional streams pendant ce summit. On va aussi leur donner accès à des infos confidentielles pour leur montrer la confiance qu'on leur fait. Donc on avait à l'époque, on vous avait montré Blaze.
en avant-première, C'est vrai. alors qu'il n'était pas encore annoncé. Et on avait parlé du nouveau format, des changements, tout ça. Et puis il y avait aussi notamment des changements de format pour les casques, comme tu l'as indiqué. Mais du coup, voilà, encore une fois, ce mythe, c'était quelque chose que Shao, on a été aidé aussi pas mal en interne, mais avec Shao et un petit peu Francesco aussi, a été géré en interne. On a monté le truc. Et on était très contents parce que ça s'est fait pas trop loin de Versailles, donc nous on joue à domicile. Voilà, ça a été l'occasion pour les casters de rencontrer les joueurs, peut-être vous d'avoir un peu plus d'insight, et du coup nous on s'est dit que ça rajouterait de la valeur ajoutée au cast futur parce que vous aurez l'occasion d'échanger avec les joueurs avant la saison, de savoir comment ils se sentent leur roster, tout ça, donc ça permettait d'avoir du FaceTime et puis qu'eux aussi se rendent compte que la GC ce n'est pas uniquement le stream anglais mais qu'il y a aussi des valeurs ajoutées un peu locales, spécifiques à chaque langue et à chaque marché. En parallèle de ça, courant 2017, on était au courant de discussions entre Blizzard et Twitch pour un deal de diffusion de contenu, d'exclusivité de diffusion de contenu sur Twitch pour l'année 2018. Alors, pour ceux qui veulent des chiffres et des estimations, ils auront qu'à aller voir des articles sur Internet. Il y a des estimations, vous tapez sur Google. Je ne confirmerai ni n'infirmerai les chiffres. Déjà parce que j'ai pas le montant exact final et que ça a aucun rapport avec ce que je vais dire aussi, mais il y avait deux critères principaux pour ce que Twitch considérait du contenu qu'ils allaient recevoir. Donc ils demandaient un certain nombre d'heures de contenu au total que Blizzard fournisse sur l'année, donc un certain nombre d'heures de stream fournis par Blizzard sur l'année, et entre guillemets la qualité du broadcast. Est-ce que c'est un produit premium? Est-ce que c'est une Momolan dans un garage au fin fond de la Creuse? Ou est-ce que c'est un prime product sur lequel Blizzard va aussi mettre de l'investissement promotionnel, de la communication autour, voilà. Donc nous on avait la chance, c'est qu'on avait le HGC qui était là depuis déjà quelques mois. Et quand les discussions ont commencé, Sam s'est positionné, il a dit les gars, voilà, nous on a le HGC, c'est toutes les semaines, c'est régulier, on a un certain nombre d'heures de broadcast par semaine, c'est du premium content, on a les événements offline, c'est tout bon. On était là, donc les personnes en charge de ce deal-là en interne chez Blizzard, les commerciaux étaient là, bon c'est cool, merci, on va voir les autres franchises. Et, aussi, à ce moment-là, avec Sam, c'est un peu, je suis chiant moi, enfin les gens de Blizzard me connaissent pour ça, mais je suis un peu comme la mer, je fonctionne par vague. Donc je fais de l'érosion, c'est vague après vague. Mais je rappelle souvent les mêmes sujets. Donc quand il y a un truc dont j'ai envie, je vais répéter jusqu'à ce que mon degré d'emmerde soit supérieur à l'emmerde pour faire la tâche ou pour me filer le budget. Donc ça s'accumule, tu vois, avec le temps, mais au fur et à mesure que tu répètes 100 milliards de fois la même chose, la personne, au bout d'un moment, elle fait non mais c'est bon, je vais te donner ton truc là parce que j'en peux plus que toutes les 2 semaines tu me rappelles pour me dire le truc. Donc une des discussions avec Sam, c'était les regional streams. Et je lui avais posé la question, bêta que je suis, je lui ai dit, mais est-ce que les regional streams, s'ils étaient possédés par Blizzard, seraient considérés comme premium? Il me dit, attends, je vais demander. Donc il demande, il revient, il fait, bon c'est bon. L'année prochaine, les streams passent côté Blizzard. On va faire des trucs pro, on va engager les gens, ça sera du contenu premium, donc il faudra augmenter la qualité, machin, mais ça sera considéré comme du contenu premium par Twitch pour la location du nombre d'heures. J'avais dit, ok, c'est parfait. Il y avait donc, parce que les gens toujours vont prendre ça, mais au final, le viewership, le nombre de viewers que ça allait faire, était pas si important que ça sur Twitch. Il y avait quand même un certain niveau, c'est-à-dire que si tu proposais un truc où il y avait 10 viewers avant Twitch, j'allais dire gars, arrêtez de nous prendre pour des gens bons quand même. Mais dans les discussions avec Twitch, il n'y avait pas eu de souci, en tout cas à ma connaissance, parce que ça a été validé, sur les viewers français, russes et allemands, l'average views. Et Twitch, c'est pas uniquement ça qu'ils regardent, ils regardent aussi l'average watch time. Parce que Twitch, eux, ils vendent des spots publicitaires, ils vendent quand le viewer passe des pubs, c'est là que Twitch fait son argent. Donc en fait, lui, s'il y a 5000 personnes mais qu'il reste 1 minute
donc qui potentiellement ne verra même pas une pub, versus 1000 personnes qui restent pendant 1h30 et qui vont être exposées, on va dire n'importe quoi, 5 minutes de pub, bah c'est mieux pour eux d'avoir 1000 personnes qui restent longtemps parce qu'ils vont être exposés à plus de pubs et eux ça va leur faire revenir. Ils sont payés au nombre de vues de pub, pas au nombre de personnes qui sont en train de regarder. Si tu as 150 000 personnes mais qui voient aucune pub, pour Twitch ça leur rapporte zéro. On va pas parler des dons et des autres choses, mais sinon en termes publicitaires ça leur rapporte zéro. Donc pour eux ils n'ont aucun intérêt. Donc c'est pour ça que la course au viewership, tous les gens qui me parlent de viewership, ouais super, mais c'est pas ça qui rapporte de l'argent à Twitch. Donc pour nous c'était considéré que c'était bon, et donc du coup j'ai dit à Sam, ouais par contre si les mecs on les fait venir chez nous, ça veut dire contrat, ça veut dire rémunération, donc on fait des discussions, et puis on arrive à ce compromis, donc un certain montant qui est alloué pour 3 langages. Et on dit, bah voilà, on verra en fonction des retours de Twitch aussi pour potentiellement l'année suivante, on augmentera ou on diminuera en fonction de comment ça se passe. Donc la décision est prise avant 2018, elle est prise fin 2017. Et effectivement, on se dit, bah on profitera d'avoir tout le monde sur place au Summit pour annoncer la nouvelle aux streams. Alors, on le sait un petit peu avant, je dis on le sait un petit peu avant, on le sait pas vraiment beaucoup avant, on le sait pas des mois à l'avance. C'est qu'on le sait avant, on le sait, on est sûr une fois que le budget est validé. Parce qu'encore une fois, je rappelle que le budget est fait l'année d'avant pour l'année suivante. Et donc du coup, c'était une année où le budget a été validé très tard, mais jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si la ligne est validée ou pas, parce que la finance peut retirer des lignes. Voilà, eux, on leur dit qu'il faut économiser en tout, j'en sais rien, 5 millions. Bon, bah, ils vont regarder des lignes, ils vont peut-être pas forcément prendre au pif, tu vois, mais les trucs qui sont low priority, ça gicle. Hop. Donc, potentiellement en liste de priorité, on va pas se mentir, payer des language streams pour un viewership qui est important, mais qui est pas fou. Bon, bah, dans la tête d'un financier, ça peut te dire, bon, bah, ça c'est low priority, ça gicle. Donc, jusqu'au dernier moment, on savait pas, on reçoit le budget, c'est validé. Et donc là, avec Chao, on se dit, bon, bah là, c'est bon, on peut annoncer. Donc il y a tout le travail de préparation, nous aussi en interne, où ben voilà, ça va être en interne. Il faut que maintenant, voilà, ça fait partie des VOD qui doivent être coupés. Il faut créer des channels YouTube, il faut le maintien de tout ça. Il faut la modération, que ce soit nous qui la gérions. Donc il faut qu'on ait une modération pour chaque langue, parce qu'avant on avait tout le support client, ils sont bilingues. Ils ont une langue qui est souvent leur langue maternelle plus l'anglais, donc ils sont capables de gérer des tickets et de la modération en anglais. Par contre, pour le stream allemand ou russe, il faut des Russes ou des Allemands, quoi. Donc c'est pareil, discussion avec le support client pour leur dire, bon bah voilà, c'est un certain nombre d'heures chaque année où il va falloir modérer, donc tu leur donnes la liste, ils font, ah oui d'accord, c'est plusieurs milliers d'heures de contenu où il faut qu'il y ait plusieurs agents qui fassent... Voilà, donc c'est toutes ces discussions-là en amont sont faites, c'est validé, et on se retrouve effectivement au Summit, où on se retrouve avec le stream français, où en amont, moi j'ai pris la décision de dire, eh ben, ça serait trop simple, mais il y avait donc 2 web TV. Malga, vous étiez en termes de viewership, vous étiez un peu au-dessus, enfin au-dessus quoi. On va pas s'amuser à quantifier sur les adjectifs, mais vous étiez au-dessus. Mais moi, dans ma bêtise entre guillemets, je m'étais dit, bah en fait, c'est l'occasion de rassembler les 2 communautés. Derrière un projet commun qui est un projet de ok, on professionnalise le cast en France pour Heroes of Storm, c'est quand même un pas en avant, et me disant bah peut-être que la communauté sera assez intelligente pour arriver à s'aligner et à se dire bah en fait toutes ces petites guéguerres de web TV elles n'ont plus lieu d'être, puisque c'est plus des web TV, maintenant c'est le channel officiel Blizzard, et on est entre guillemets dans la cour des grands. Donc les duos sont décidés, donc on fait un mix entre les duos des 2 web TV. On décide de rotation, donc il y a plusieurs appels où on met en place un système de rotation, s'assurer qu'il y a à peu près le même nombre d'heures pour chacun à l'écran, que les têtes d'affiche soient partagées, pour pas qu'il y ait de jaloux. Donc on essaye vraiment de travailler avec tout le monde. Et c'est là aussi que je me rends compte que c'était pas forcément une bonne idée, dans le sens où ça requiert déjà un investissement de temps de ma part qui est beaucoup plus important que ce que j'avais planifié. Parce que enfin, je peux pas vous en vouloir, mais je suis français, vous êtes français, peut-être que ça se serait pas passé avec
pareil avec un interlocuteur anglais, il n'y aurait peut-être pas eu autant de discussions, autant de tractations, autant de ok, on essaye de faire les choses bien. Puis moi j'étais un peu dans le délire, on va regarder, montrez-moi le broadcast, comment ça va être, on va regarder toutes les scènes. Alors que pour les autres streams, on a un peu, on a fait confiance parce que j'aurais dû faire confiance aussi, c'était le métier. Mais là, je m'étais dit, difficulté supplémentaire, c'est deux web TV qui se rejoignent. C'est pas forcément la même approche à la base, donc il va falloir concilier les deux façons de faire en une façon qui, pour moi, en tant que Blizzard, me convient. Donc, on va investir. Et donc, du coup, la demi-année se passe. Pour faire simple, il y a des dramas, il y a des mésententes, des choses qui se cristallisent. On atteint des points de non-retour. Et du coup, en fait, à ce moment-là aussi, un peu avant la mi-année, j'ai des nouvelles des États-Unis qui me disent on est hors budget. Je dis comment ça, on est hors budget? Donc en fait, on a des dépenses, je sais plus, je crois qu'il y a des dépenses de voyage pour un événement qui n'étaient pas prévus, qui ont complètement explosé le budget. Et en fait, dans ces cas-là, je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la soirée, il n'y a pas de budget extensible. Donc il y a des moments, il faut couper à des endroits. Donc on se regarde, on fait ok, bon là les trucs, je regarde Sam avec la larme à l'œil, et puis il me fait Nexus Game, Terminado. Voilà. Donc tu fais ok, ça je l'avale, cette dragée-là. Et après il me fait il manque encore tant, qu'est-ce qu'on peut économiser? Donc là tu regardes et tu règles les fonds de tiroir, tu fais tes poches, tu fais ok, où est-ce que ça coupe? Et puis il y a un moment, je regarde le stream français, enfin le produit, hein, je regarde pas une VOD, je regarde le stream français, je me dis c'est le problème, il y a des dramas, ça convient pas, il y a peu de gens à qui ça convient. C'est un sac de nœuds pour mon esprit. J'ai malheureusement, c'est le job, mais j'ai plein d'autres choses à gérer et c'est un casse-tête. Donc, ça a malheureusement simplifié la chose. Donc, c'est un peu une mauvaise bénédiction cette réduction de budget, mais du coup, on décide à la mi-année de passer à un seul duo de cast. Et du coup, on remercie 3 casteurs sur les 4. Puisque c'est Tristan TRQR qui reprend le duo, puisque ça permettait d'éviter tous les dramas et je savais que Tristan bossait bien avec toi, Malga. Et je connaissais Tristan d'avant aussi, j'ai déjà dit de par Warcraft 3, donc je savais à peu près dans quoi je m'engageais. Mais rétrospectivement, j'ai ma rationnelle derrière la décision que j'ai prise. Voilà, j'ai expliqué là quel était l'objectif, pourquoi on a fait ça, pourquoi je pensais qu'on allait pouvoir rassembler les deux communautés. Après, en rétrospective, peut-être que j'aurais dû consulter les deux Web TV et leur demander leur avis, leur dire est-ce que vous pensez qu'un rapprochement est possible ou est-ce que c'est mort. Tu nous l'as demandé au final. Mais sur le fait accompli, mais tu nous l'as demandé quand même. Je m'en rappelle au Summit. Je peux peut-être recontextualiser aussi un petit peu les deux Web TV pour ceux qui connaissent pas trop. Au final, c'est des structures connues maintenant dans le milieu de l'e-sport et qui étaient connues déjà à l'époque, mais au niveau micro, on va dire, environnement, puisque aujourd'hui GameWard, très connu pour League of Legends avec leur équipe compétitive. Je sais qu'ils ont une équipe Fortnite et ailleurs. Et GameWard, ses premières armes, c'est sur Heroes of the Storm qu'ils les ont eues. Et moi, ainsi que moi, j'étais chez Millennium pour la section Heroes. Saelind, mon ancien duo, était le chef de la Web TV Millennium TV. Et c'est d'ailleurs cette expérience-là qui l'a amené à devenir responsable des tournois et à devenir responsable et avoir un vrai boulot chez Webedia. Quand je dis vrai, c'est que je rappelle juste le contexte. 2015, donc là on est en début 2018, donc ça fait 2 ans et demi que je commente 70-100 heures par semaine. J'ai fait l'année dernière pour Noël, j'ai fait le décompte des horaires de 2017. Je sais même pas comment j'ai fait pour pouvoir faire autant. Et je gagne à peu près 300 € par mois. Donc je n'en vis pas. J'avais réussi à financer 2 ans par le chômage tout simplement, puisque j'avais bossé avant. Et j'arrive sur ma fin de chômage, donc cette proposition sur le papier, c'est génial. L'arrivée des HGC, enfin, cette fois-ci vraiment commentateur officiel, etc. Sauf que le problème, c'est que pour les 3 regional streams,
Les Russes, si je ne m'abuse, c'est que 2 streamers individuels. Parce qu'il y avait Apizerg et je sais plus l'autre. Pour l'Allemagne, c'est Nomi et Tay. Et Non, c'est pas Stéphane, je me souviens un peu, mais ouais, Stéphane, c'est Nomi. Et c'était 2 aussi, mais la France, particularité, je effectivement, vous étiez 4. Et nous, bah, c'est même plus que 4, parce qu'en fait, c'est 2 Web TV. Et 2 Web TV, c'est 8-10 personnes de chaque côté. Et le projet Blizz Heroes FR, instantanément, ça veut dire destruction des 2 Web TV, en fait. Ce qui est quelque chose qui, sur le moment, moi, c'est pour ça que le Summit, j'en ai un souvenir un peu étrange, parce que d'un côté, c'est génialissime, ça fait 2 ans et demi que j'en rêve de rencontrer les joueurs. D'ailleurs, beaucoup des joueurs qui me follow sur Twitter, ça date de cette période. Mais on a eu le contact, c'était vachement bien. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, surtout que c'était Sae qui était chef Web TV, là, il avait dû s'éloigner un peu d'Heroes pour devenir plus haut. Et c'était moi qui étais devenu le responsable Heroes, ce qui n'était pas forcément mon truc. Gérer toute une Web TV, c'est beaucoup de contraintes. Et du coup, au final, apprendre ça, ça veut dire destruction de la Web TV, quoi. GameWorld était plus confiant que ça vis-à-vis du truc. Moi, je savais direct que c'était mort pour la Web TV, en fait. C'était fin de Millennium, clairement, à mon sens. Et du coup, ça voulait dire aussi que toute l'équipe de streaming allait bye bye. Donc de toute façon, moi je commençais déjà à me poser des questions parce que ça faisait 2 ans et demi que je ne gagnais rien et que je peux pas travailler quasiment 100 heures par semaine pour 300 €. Donc c'était déjà, je me posais déjà des questions et c'est vrai que ça m'a un peu mis sous le fait accompli. C'était vraiment très très dur pour moi parce que c'est une aventure, une Web TV, quoi. Donc tu dois conclure le truc et au final, en plus, dans les 10 streamers, t'en as que 2 qui sont pris par Web TV. J'avais personnellement trouvé que c'était injuste à l'époque. Et déjà, le projet pour moi me semblait compliqué, mais en plus j'avais vécu ça comme une injustice parce que le différentiel de visibilité des 2 chaînes était quasiment 80-20, quelque chose comme ça. Donc essayer de traiter à l'équilibre 50-50 pour une Web TV qui marche, je trouvais ça dur. Et comment annoncer ça aux autres, quoi. Après, il y avait ce qu'apportait GameWorld aussi de l'autre côté, c'était par rapport à toute la gestion administrative, les contrats, pour tout ce qui était offline aussi. Donc ils avaient une valeur ajoutée autre Bien sûr, le viewership. Et je sais que c'est dur, la tête dans le guidon, et des fois on s'arrête qu'à un chiffre, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure dans les earning calls ou les résultats financiers, qu'on va chercher qu'une data qui nous va bien et on la met en avant en disant mais c'est ça, vous voyez, Bizarre va mal. Mais à chaque fois qu'on fait un projet comme ça, en tout cas chez Bizarre, on essaie d'avoir la vue d'ensemble et de se dire ok, la valeur ajoutée, c'est quoi la vraie, pas la vraie valeur ajoutée, mais total, qu'est-ce qu'ils apportent sur la table. Et GameWorld et Via Sigma n'apportaient pas uniquement les viewers, ils apportaient autre chose aussi qui a été pris dans la balance. Après, effectivement, c'est super compliqué, tu vois, de pas faire du 50-50 parce qu'il faut justifier. Et j'ai essayé aussi d'être transparent à ce moment-là aussi, tu vois, Pour le coup, les t'as été sommes transparent, qui hein. étaient, sur le budget, tout T'avais ça. totalement été transparent. C'était C'est même dur. toujours des lignes dans le sable qu'on trace à se dire, voilà, est-ce que j'explique tout le raisonnement, est-ce que ça va pas froisser et vraiment, moi, l'approche, c'était vraiment, je pense que vu que c'était pour moi une première étape, moi, dans la volonté, tu vois, c'était que ça grossisse l'année d'après et que On puisse récupérer et qu'on soit mieux. des Mais demandes. effectivement, quand on a cette coupe budgétaire, donc vous en faites les frais, les Nexus Games en font les frais, il y a d'autres choses qui en font les frais aussi, sur du contenu additionnel qu'on avait prévu, sur des summits et autres qu'on avait prévu aussi. Il y a des trucs qui passent à l'as. Avec toujours, ça c'est pareil, c'est pas public, mais du coup, ça fait partie de la vie de l'entreprise et tu vis Bien avec. sûr. Et c'est pour ça aussi que, je suis de ce côté-là de la barrière aussi parce que je dois prendre ces décisions-là et je dois vivre avec. Et effectivement, c'était une décision qui a pas été facile du tout. Et en plus, voilà, pour la petite histoire, j'ai essayé de voir si on pouvait pas faire autrement pour quand même conserver le budget ou tu vois, essayer même de gonfler le budget pour se dire, ok, parce que c'est vraiment les sommes, voilà, on les paye, mais c'est pas, ils peuvent pas en vivre, tu vois, à 100% de cette activité-là. Donc, est-ce qu'on peut pas faire plus? Mais c'est juste les contraintes qui te sont imposées ne te permettent pas d'avoir la flexibilité. Et voilà, j'étais. C'est pas. Des fois, tu sais, tu te dis, voilà, je suis juste le messager
On dit tout le temps, tirez pas sur le messager. Tu vois, je suis juste le messager. Moi, c'est pas. Mais là, j'étais le messager, et le bourreau, quoi. C'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui ai coupé la ligne. Donc Ah bah, voilà. Mais ça fait partie du boulot, donc il faut assumer ces trucs-là. Et voilà, J'en ai pas honte. C'est un choix. Il y avait un raisonnement derrière. Après, est-ce que c'était la meilleure solution? Peut-être pas. Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement? Je sais pas. Tu vois, quand je vois où en est GameWard aujourd'hui. Tu vois, malheureusement, enfin malheureusement, peut-être on va dire le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais ils s'en sortent très bien aussi, tu vois. On aurait eu cette discussion au jour d'aujourd'hui avec GameWard, la discussion serait tout autre. Il y aurait peut-être pas autant de ressenti vis-à-vis de GameWard, tout ce qu'ils ont accompli depuis, le club qu'ils sont devenus, avec toute la rayonnance qu'ils ont, le support qu'ils ont, leur gaming house, tout ça, leur équipe LFL. À l'époque déjà il y avait la vision, c'est juste que ça leur a pris un peu plus de temps, mais tu vois c'était si on avait cette histoire de si SGC est toujours vivant aujourd'hui, qu'on avait cette discussion au jour d'aujourd'hui, tu vois il pourrait dire la même chose dans l'autre sens. Est-ce que vraiment Malga il vaut les 50-50, tu vois? C'est une perspective à l'instant T qui est vraie, mais qui avec le temps et avec ce qu'ils apportaient d'autres est pas forcément vrai. Donc, mais bon, je veux pas me dédouaner, voilà, j'ai pris une décision. On a le droit d'être d'accord avec, pas d'accord avec. Tant qu'on vient pas brûler ma maison, ça va. non, Je mais vivrai avec. c'est aussi ça. Moi, en tant que responsable de la TV, ça a été. Enfin, j'ai été aussi le bourreau. Enfin, le bourreau. C'est-à-dire que je suis un peu passé pour le méchant aussi parce que moi, je suis pris dans les 4. Levis était l'autre de Millennium à être pris dans les 4. Et tous les autres, j'ai la chef en fait. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est même étrange, c'est qu'en fait, le viewership continuait de monter. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment. Enfin, les HGC étaient géniaux pardon, pour la Web TV en l'occurrence, pour les deux Web TV d'ailleurs. Mais pour Millennium, ça devenait vraiment. Enfin, on commençait à se dire qu'on va peut-être pouvoir en vivre si le train et le rythme continuent. Et du coup, là, c'est instantanément un stop directement mis dans la tête, sachant que moi, j'avais de mon côté essayé de parler aux autres de l'équipe. Je me rappelle avoir fait une réunion où j'avais dit, moi, clairement, de toute façon, mon chômage se termine, donc j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix de toute façon. Il y a Blizzy Rose FR, et en plus de ça, ça fait un moment que la motivation et autres est plus forcément là au sein de tout le monde. Pourtant, les chiffres sont là, donc moi, je pourrais pas tenir plus, donc. Si vous voulez reprendre la Millennium TV HOTS, allez-y, moi je peux pas. Et au final, la Millennium TV HOTS, tout comme GameWard d'ailleurs, parce que GameWard, tu parles du club, etc. Mais GameWard ne fait plus de Web TV, et plus de contenu visuel. Donc au final, c'est vrai que ça a tué les deux Web TV pour 4. Pour Blizzy Rose FR avec 4 streamers, qui était le seul regional stream à avoir 4 commentateurs au final. Donc les 4 commentateurs. Et après, réalistiquement, on pouvait pas garder tout le monde. Non, bien sûr, on n'allait pas avoir un 10 casters non, mais, français. bien sûr. Même Riot, ils ont pas ça, quoi. Enfin, t'as pas 10 personnes au cast pour la LFL. Oh, t'as du monde, mais t'as l'équipe. T'as une grosse rotation, mais t'as 2 casters à un instant T. Et t'as des gens. Après, t'as un groupe qui fait une rotation sur le desk et sur l'analyse, mais en fixe, ils sont pas tant que ça. Ils sont beaucoup, mais après, faut qu'on parle de viewership aussi. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, bien sûr. OTP, et voilà, au ratio par rapport au nombre de casters par rapport aux views, ils sont au-dessus de ce qu'on avait pour Blizzy Rose. Mais du coup, première année, donc première année de HGC Blizzy Rose FR, c'était en termes d'assets, c'était assez incroyable. D'ailleurs, j'en profite moi pour aussi remercier Grunia qui avait été. Ça, j'avais trouvé ça pas terrible de la part de Blizzard d'ailleurs, c'est que c'était Grunia qui donc était ma graphiste, qui s'était occupée de plein de choses, et vous aviez plus de budget, donc c'est même moi qui ai dû la payer pour tout ce produit Blizzy Rose FR. Et à côté de ça, donc la première année, t'en parlais, donc c'était juste pour recontextualiser, mais tu peux revenir sur donc la première année au final. Tu l'as dit, il y a ce passage de 4 casters à 2 casters, et là aussi je suis passé pour le méchant encore une fois, parce que t'es venu me voir, de souvenir, t'étais venu me voir et me dit on va changer la manière de gérer Blizzy Rose FR.
Tu m'avais dit de mémoire, tu m'avais dit tu es dans le projet. Par contre, bah, il faut quelqu'un d'autre. Une seule personne avec toi. Et moi, je faisais les HGC Corée avec TR. Et j'avais évoqué que bah, ça se passait plutôt bien. Que d'un point de vue assez objectif, parce que clairement TR c'était un pote, donc ça donnait l'impression que c'était du favoritisme, mais au final d'un point de vue analyse c'était juste le meilleur analyste possible de la scène. Donc bah, j'avais évoqué TR et tu m'avais dit bah go. Il me semble que c'était à peu près ça, comme ça que ça s'est passé. Je sais pas la mémoire exacte, mais en tout cas, enfin, sur les 4 casters qui avaient été choisis, qui avaient été sélectionnés pour la partie 1, enfin, pour moi les 4 allaient, tu vois, c'était pas j'avais pas pris des gens par défaut. Enfin, sur le papier, tu vois, il y avait quelque chose. Moi, j'avais par rapport à ce que ça pouvait apporter. C'est toujours pareil. Nous, on voit le broadcast dans son ensemble. Il n'y a pas qu'une question de synergie. J'avais par exemple notamment évoqué une fois, par exemple, avec Lévis, je crois que c'était au MSB. Sur des choses toutes bêtes, mais la synergie entre casters, ça peut être aussi quand il y a un passage du color caster au play-by-play, ou l'inverse plutôt du play-by-play vers le color caster. Le job par exemple du play-by-play, donc celui qui va commenter l'action, qui met de l'énergie, qui met de la voix, il va essayer de redescendre le niveau de sa voix à un truc plus calme, pour que la transition entre sa voix et celle de l'analyste, donc le color caster, ne soit pas super franche. Parce que si c'est super franc, ça s'entend. Et je vois encore sur des broadcasts français, je ne ferai pas forcément de nom, mais où ce passage entre le play-by-play et... Le play-by-play, il est comme un fou. C'est extraordinaire, blablabla. Et après, qu'est-ce que t'en dis, machin? Et machin, il est là. Oui, c'était une belle action. Et en fait, tu passes de 120 décibels à 30 décibels et c'est pas conscient, mais ça gêne. Tu regardes tes viewers, tu dis qu'est-ce que il vient de se réveiller le mec, qu'est-ce que... Et en fait, c'est tout plein de petites choses comme ça que quand tu as l'œil du broadcast, tu vois et tu peux te dire ah oui, donc lui que je vois que sur sa range de voix, il s'aligne bien avec l'autre. Mais c'est pareil, c'est un travail qu'il faut faire. Qu'il faudrait faire, tu vois, main dans la main avec tous les casters, mais c'est un travail qui est pas à temps plein, mais j'aurais pas eu le temps de le faire avec les 4 casters de Bizeros. Mais il y avait un potentiel, pas seulement sur la synergie, sur l'entente, ou sur le fait que un soit play-by-play et color caster, mais juste sur les petites choses comme ça, il y avait plein de potentiel, en tout cas que moi je croyais voir. Et qui la mayonnaise n'a pas pris, mais des fois la mayonnaise prend pas et il y a plein de raisons quoi. Et c'est la faute à personne. Donc c'est juste que des fois les caractères sont différents et ça colle pas. Mais voilà, donc c'était un choix. C'était un choix difficile, c'était un choix qui a été fait. Voilà, ça fait partie. Voilà, depuis tout à l'heure, je me vantais des choses dont je suis fier pour Reos. Bah, il y a des choses où on est un peu moins fier parce que voilà, on se dit bah si on avait fait les choses autrement, ça serait peut-être mieux passé. Mais voilà, on va pas réécrire l'histoire. Bien sûr. Ce qui est fait est fait. Du coup, Mid-Season Brawl, à mon avis, la discussion que vous aviez eue, c'était plutôt Western Clash parce que Mid-Season Brawl, on l'avait fait à 2. C'était déjà avec TR, du coup, le Mid-Season Brawl. Ah, mais il était venu sur place de mémoire, Lévis. Je crois qu'il Oui, il était coach, peut-être. Effectivement, oui, pardon. Oui, moi, j'étais en mode caster, ok. Et bah, du coup, on avait commencé en duo avec TRQR. Et bon, après, là, vu que ça me concerne directement, je préfère te laisser je préfère te laisser la parole concernant la deuxième, enfin le Mid-Season Brawl, qui avait été incroyable aussi, encore une fois, avec un retour de nouveau. Après, je pense qu'on peut passer le Mid-Season Brawl, sauf si tu as des trucs à dire, mais comme l'année dernière, comme l'année 2017, le Mid-Season Brawl, compétition exceptionnelle, avec Dignitas qui est mené 3-0, si je dis pas de bêtises, en grande finale, ou 2-0, quelque chose comme ça. Et finalement, Dignitas qui revient à égalité, donc 3 partout sur un BO7. Et game décisive, qui perdent 4-3 à rien du tout. Et je crois que c'est ce que tu as dit, le Genji, justement, avec l'écho sur le E. Et c'était incroyable. C'était exceptionnel. Exceptionnel. En fait, personne n'y croyait que c'était... Enfin, tout le monde un peu dans la salle de prod, on a vu Genji mort.
Et en fait, on a mis 2-3 Oui, secondes à réaliser pareil. que en fait, il y avait eu le double dash qui a fait que le corps a sauté. Mais du coup, le réalisateur était bon parce que lui, il avait déjà enchaîné. J'entendais sa voix dans l'arrière de ma tête qui disait windscreen, donc pour montrer l'écran de victoire, machin. Lui, il était déjà parti dans son truc. Et j'étais sonné. J'étais ah oui, merde, c'est fini. Enfin, tu vois, j'aurais été réalisateur, j'aurais été dans le mal parce que je serais resté comme un idiot devant le corps détruit. Mais donc voilà, c'était effectivement un très bon moment et bon tournoi, ouais. Et puis c'est assez simple dans le sens où c'était la même équipe que l'année d'avant. Alors c'était un peu l'année 2018 était un peu bizarre parce que c'était dans l'appel d'offres. ISL et DreamHack en fait appartiennent à la même société. Ils avaient répondu conjointement à l'appel d'offres. Donc en fait c'était un mix de gens d'ISL et de DreamHack avec qui on avait travaillé l'année d'avant, qui s'occupaient de la production de tous les événements. Enfin, de D'accord. tous les événements. Du coup Je savais c'était même pas qu'ils étaient. le Western Clash 1 et le Mid-Season Brawl. L'année 2018, le Western Clash 2 était à Burbank en Californie, dans les Blizzard Studios. Et du coup, voilà, donc c'était pour deux événements. Et, euh, et donc, bon, il y a eu quelques ajustements à faire parce que c'est voilà, pareil, c'est deux entreprises qui appartiennent au même groupe mais qui fonctionnent pas de la même manière. Donc, on a dû s'ajuster de ce côté-là. Mais vu que c'était des gens avec qui on avait déjà travaillé, qui connaissaient bien le produit, qui étaient habitués à mes abus en termes de demande de qualité et autres, ben, c'est beaucoup mieux passé. On a eu beaucoup moins d'anicroches et donc du coup c'était vraiment plus cool. Alors le MSB a une saveur particulière pour moi parce que à cette époque-là je croyais que c'était le dernier événement que j'allais faire pour Blizzard eSport puisque déjà à l'époque je savais que j'allais changer de département. Donc on en reviendra un peu après, mais c'était voilà, quelque chose dans l'arrière de ma tête, donc j'avais pris des photos spéciales où j'avais mis sur la grande, sur le grand écran qui est sur la scène, j'avais demandé au réalisateur de faire passer la scène de Fast and Furious 7 où il y a les deux voitures qui s'écartent. Et j'étais comme ça, dos face à l'écran, et on avait pris un screenshot. Voilà, j'avais demandé au photographe de l'événement même de venir et de me prendre en photo comme ça avec les deux voitures. Et ça représentait Heroes Esport et moi qui s'éloignons. Puisque on savait en mars que le département, on en reviendra après, mais était délocalisé dans un autre bureau. Euh, pour ce qui est, je vais revenir sur le Twitch deal un peu pour expliquer un peu l'année 2018 aussi du coup. Donc euh, l'intérêt d'Heroes of the Dorm et du HGC l'année d'avant, c'est que l'année d'avant on était multiplateforme. Donc on diffusait et sur Facebook et sur Twitch. Et les VOD du coup étaient disponibles sur YouTube. Et en fait, dans la négociation avec Twitch, ça a eu du poids. Parce que Facebook aussi était intéressé. Facebook, on l'a bien vu, essaye toujours d'avoir du contenu sur le live. C'est un peu compliqué, mais ils essayent toujours de ramener des gens. Donc, dans les discussions, c'était pas forcément une discussion tripartie, mais Facebook a permis d'avoir un meilleur poids dans les négos face à Twitch pour faire gonfler l'enveloppe qui serait allouée à Blizzard, sachant que Twitch a demandé l'exclusivité. Donc on ne pouvait pas faire de multiplateforme, on devait diffuser uniquement sur Twitch en 2018. Et là où ça a posé problème, c'est que ils avaient aussi l'exclusivité sur le contenu VOD pendant 24 heures. Et là où en 2017, les VOD étaient disponibles à peu près 5 minutes après la fin du match sur Heroes Esport, et bien là, pendant 24 heures, on ne pouvait pas uploader les vidéos sur YouTube à cause du deal Twitch. Et du coup, on a pris. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des remarques sur Reddit et autres. Déjà, je comprends pas, l'année dernière c'était instant, maintenant cette année, oui, à la traîne. ça, ils se rendent pas compte de ça. Et on pouvait pas commenter dessus, on pouvait pas dire, désolé, c'est le deal qui fait ça. Donc, c'était un des inconvénients, pareil, qu'on n'avait pas anticipé. Dans un truc d'exclusivité comme ça, mais voilà, c'était une réalité, donc on ne pouvait pas mettre les VOD directement sur YouTube à cause de l'exclusivité. Mais du coup, Heroes of the Dorm, avec la portée que ça a eu et le fait que ça soit exclusif Facebook en 2017, ça a mis un coup de presse à Twitch dans le sens où, si regardez Blizzard, c'est pas un bluff, ils sont capables de faire des produits 100% sur Facebook en exclusivité. Donc si vous voulez du contenu, va falloir y aller. Et l'autre force aussi de Blizzard, c'est que c'était multi-franchise. Donc le deal ne s'arrêtait pas uniquement à Heroes, ça comprenait toutes les franchises.
Et c'était l'époque où, comme c'est déjà parlé des débuts de l'Overwatch League, et Overwatch était commençait à exploser fort. Donc les commerciaux de Blizzard ont été assez malins pour dire par contre, l'Overwatch League c'est à part. Va falloir raquer plus. Voilà. Donc ils ont joué Finaude. Et donc c'est comme ça qu'on a eu ce Twitch deal et au-delà de contraintes d'exclusivité, que ce soit sur la VOD ou sur live, il y a aussi des contraintes autres. Et c'est là où que tu disais tout à l'heure, on avait l'impression d'être un peu le guinea pig, le rat de laboratoire. Dans le deal, on devait s'engager, Blizzard, à faire plusieurs programmes avec les bits et les drops. Et du coup, Heroes a été la première franchise à mettre en place ça, donc le système de bits avec les donation goals, tout ça. Ça faisait partie du deal avec Twitch, donc on l'a mis en place. Donc ça a bénéficié indirectement le produit e-sport, mais c'était aussi pour que les termes du contrat soient respectés et qu'on soit pas en défaut et qu'on reçoive bien l'intégralité du paiement. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître, voilà, les gens comprenaient pas l'intérêt du bits et tout. Voilà, Sam l'a fait passer au forceps, il a bien vendu en interne. On a réussi à faire de belles choses, on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et de manière générale, voilà, ça peut choquer les gens, mais Twitch, ils étaient très contents de tout le contenu Heroes Esport parce qu'il y avait un engagement de fou. L'engagement moyen, c'était un des plus élevés sur Twitch en termes de catégorie. Et ils étaient, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? C'est quoi la recette magique pour que les gens restent aussi longtemps en moyenne sur le broadcast? Donc il n'y Et avait pas trop d'explications, mais on était au-delà des autres franchises bizarres. Alors certes, ils avaient plus de viewers, mais nos viewers étaient plus engagés. Et quelque chose d'assez important, c'est double intérêt ce que tu dis. Ça touchait en plus, si je dis pas de bêtises, déjà le viewership moyen montait, en fait, déjà, même stable, mais il était en progression. Comme tu l'as dit, bon, ça je le savais pas vraiment, mais enfin je le savais pas du coup, l'engagement en plus était bon. Et ça touchait tout, donc le cast international, mais même les regional streams ne faisaient que monter aussi. Ouais. Ça, on va y revenir après. Mais du coup, c'est vrai que donc ça semblait plutôt positif. Et il y avait un autre point qui était abordé. Et justement, bah, j'ai montré cet exemple-là où on cache les marques. L'idée d'être en marque blanche aussi, c'était l'autre objectif, c'était potentiellement de vendre les droits de diffusion à la télé également en parallèle, hein. Voilà, parce que c'était le deal avec Twitch n'était que sur la partie live streaming non linéaire. Donc tout ce qui est la télé linéaire, télévision par satellite ou les chaînes TNT ou autres, enfin voilà, qu'on connaît en France, c'était hors du deal. Donc techniquement, on aurait pu revendre soit en live stream, c'est-à-dire les matchs en direct, soit en contenu reconditionné, on va dire, des récaps, des best-of, pour mettre en segment dans des émissions de télé. C'était une possibilité. Et il y avait aussi la liberté de la part de Twitch qu'on puisse monétiser, enfin rajouter des sponsors. Eux, ils s'en moquent que ça soit marque blanche, que ce soit juste BC Rose ou que ça soit BC Rose by Coca-Cola. Ils s'en moquent. Eux, ce qu'ils cherchaient, c'était comme j'ai dit, un certain nombre d'heures de contenu et la qualité du produit e-sport. Est-ce que c'est un produit premium ou est-ce que c'est un truc tier 3 e-sport du publisher? Donc, nous, pour l'équipe commerciale, voilà, on avait prévu le coup, Sam avait prévu le coup, on fait tout en marque blanche, comme ça, s'il y a une marque qui veut s'implanter, bah, on avait déjà, donc on fait ce qu'on appelle un ad portfolio, c'est-à-dire qu'on fait le listing, on fait des screenshots de tous les différents plans, et on met des gros carrés jaunes, là où on pourrait mettre des emplacements de logos, ou si on propose aussi du naming, on voit ça sur League of Legends, le Baron Play Powered by je sais pas quoi là, Oui, il y enfin avait le le truc par replay est oui, Coca, sponsorisé etc. par machin. Donc ça c'est du naming. C'est pas du naming de manière parce que tu peux faire du naming pour tout, pour le nom de l'événement. On les voit hein, les Accor Arena, Hôtel Accor Arena. Enfin voilà, maintenant les Même marques même sponsorisent l'Overwatch même League, des hein. Groupama Stadium, tout ça. Donc maintenant le naming se fait même sur des gros trucs tels que des stades. Mais, euh, mais ça se fait aussi à plus petite échelle. Donc là, pour League, c'est sur des petits segments, voilà, c'est sponsorisé. Et donc, dans ce portfolio-là, les prix varient en fonction bah, du nombre de viewers, du nombre de fois où ta marque est exposée, tout ça. Bon, ça, c'est des considérations commerciales.
Mais c'était effectivement un des objectifs. Là où ça a été problématique, c'est que Overwatch League, quoi. On va pas s'en cacher. Overwatch League étant ce que c'est-à-dire les prétentions que ça avait, le fait de faire un système franchisé. Le système franchisé, hein, je le rappelle, c'est donc ligue fermée où les gens achètent un slot, un certain montant, et en fait il y a un système de partage des revenus. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant en fait sur le papier, c'est-à-dire que si quelqu'un ramène un sponsor, si un des propriétaires d'une équipe ramène Coca-Cola comme sponsor et qui mettent, on va dire n'importe quoi, 20 millions et qu'il y a 10 équipes, et si tu fais un partage des revenus équivalent, ce qui est marqué dans le contrat, tout le monde récupère, j'ai dit quoi, 20 et 10 équipes, ça fait 2 millions chacun. En fait, donc on partage les revenus. Donc après les pourcentages, ça dépend des contrats, mais voilà, donc il y avait tellement d'attentes et l'équipe commerciale a tellement bien vendu les slots. Pareil pour des estimations du prix des slots, je vous invite à aller regarder sur Google. Google est votre ami. Il fallait mettre le poids sur l'Overwatch League en termes de vente pour les sponsors. Donc c'est là où, pas seulement Heroes, mais tous les autres e-sports, que ce soit World of Warcraft et Hearthstone et Starcraft, qui avaient des viewerships. Alors Starcraft, on peut faire l'argument, mais les World of Warcraft et Hearthstone avaient un plus gros viewership. Ils n'ont pas eu de marque aussi où c'était vraiment tout petit, où ça n'a pas duré longtemps. Je me souviens plus exactement tous les détails, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, toutes les franchises autres qu'Overwatch League, parce que c'était vraiment plus ce produit Overwatch League, en ont pâti. Mais c'était pareil, une décision stratégique de l'entreprise de créer un produit super premium, de révolutionner le jeu. Voilà, il y avait le jeu, un peu l'écosystème, d'avoir un truc. Ils avaient déjà leur idée, les homestands, d'avoir un système de home and away, vraiment un système de franchise américain qu'on a dans le basketball avec des conférences Est-Ouest où les joueurs sont en voyage toute l'année. Vont faire leur match directement sur place, avoir des stades. C'était déjà à l'époque dans les esprits, mais pareil, Nate Nunzer, il savait qu'il fallait faire par étapes. Donc il savait qu'au début, ça allait être tout le monde à Burbank en Californie, parce que c'était plus simple. Mais voilà, il y avait des grosses attentes, et puis c'était tellement important qu'il devait se battre avec des forces titanesques qui s'appellent Bobby Kotick. Donc pareil, il a pas eu... Lui, il a eu un travail bien compliqué. Et les commerciaux aussi, Activision leur a dit focus, c'est Overwatch League. Donc à partir de ce moment-là, quand Bobby Kotick il dit focus Overwatch League, Heroes Esport, il lève la main dans le fond de la classe, mais la maîtresse, elle l'interroge pas. Voilà. Et ce qui me d'ailleurs drôle, si je peux parler de mon expérience personnelle, bon déjà, nous on avait le sentiment que clairement tout allait, enfin c'était vraiment, tu sais le même avec le papa, enfin la maman qui s'occupe du fiston dans la piscine avec l'autre qui est en train de se noyer et celui qui était au fond. Qui est au fond de la piscine. On avait vraiment le sentiment que le bébé c'était Overwatch League et tous les autres. Par contre, il n'y avait pas de transition. Par contre, tous les autres c'était en dessous parce que j'ai eu des conversations avec Odemian par exemple et autres pour Hearthstone. C'était pareil. C'était vraiment tout le monde en pâtissait à cause de l'Overwatch League. Et autre point, moi ça m'a rappelé à titre personnel, je me suis dit putain mais pas encore une fois, c'est pas possible. Parce qu'à l'époque où j'étais chez Millennium, les commerciaux de Webedia c'est pareil, plutôt efficace, ils arrivent à récupérer des deals assez impressionnants. Et à l'époque il y avait la TV Hearthstone de Millennium, il y avait même eu un moment de TV LOL, mais TV LOL au Millennium c'est une longue histoire. Mais du coup les commerciaux ils vendaient la TV Hearthstone. Et une fois que la TV Hearthstone est partie rejoindre Arma, enfin créer Arma, tout simplement les commerciaux Webedia, ils sont en mode c'est bien Heroes, putain, tout le monde chez Webedia, putain ça marche et tout, on pensait que c'était de la merde, ça marche, c'est impressionnant. Mais en fait, et nous quand on arrivait, SAE notamment s'est pas mal battu pour essayer d'avoir des financements, pour qu'on puisse en vivre. Et les commerciaux étaient ouais mais en fait non, on deal une heure de temps pour deal du Heroes. C'est une OPSP pour... alors le stream, je pense pas qu'il existait à ce moment-là, mais pour tout le reste, c'est des OP, qui sont 20 fois le prix, donc vous êtes mignons, mais non. Donc, alors que concrètement, l'audience était là, il y avait quelque chose. Donc je me suis dit, putain, c'est pas possible. Après Webedia, ça continue avec Blizzard. Donc c'était assez éprouvant. Et en plus, t'as le manque de reconnaissance de la scène internationale, la scène française, j'ai envie de dire,
parce que c'est Heroes, donc on s'en fout globalement. Alors que, encore une fois, l'audience, elle, est présente. Je vais le répéter parce que je pense que beaucoup se rendent pas compte que beaucoup de gens très faciles, qui n'ont pas du tout toutes les infos sous les yeux, ont l'impression que, parce qu'on va y venir petit à petit, mais on y vient, je vais l'afficher, mais ont l'impression que l'arrêt des HGC c'est quelque chose qui était attendu, normal, parce que ça bide, donc il faut logiquement couper l'eau, c'est pas possible. Alors qu'en fait, tous les chiffres, comme tu l'as dit, Twitch était content, ça je le savais pas d'ailleurs, mais nous de l'extérieur déjà on voyait que les chiffres étaient en hausse. Tu me l'avais reconfirmé notamment à la fin de l'année pour les HGC Finals. J'ai dit content pour Heroes. Hein. De quoi J'ai dit content pour Heroes. Comment ça? J'étais content pour Heroes. Ah oui, oui, d'accord, non, oui, non, mais moi, bien sûr. On va pas généraliser. Non, c'est pour Heroes, bien sûr, bien sûr. Ce que je dis. Pour Heroes, et justement, pour Heroes, nous, c'était, moi, je parle que d'Heroes, le reste. Mais pour le coup, c'est vrai que tous les chiffres étaient en hausse. Donc nous c'était enfin même le viewership, parce que beaucoup de gens ont dit ouais, le viewership il était pas terrible, tout ça. Les audiences, vous pouvez regarder aussi, moi j'avais fait le travail de regarder les audiences, notamment il y avait plusieurs sites d'analyse de chiffres là-dessus. Tu voyais la différence entre la BlizzCon 2017, la BlizzCon 2018, les hausses aussi tout au long de l'année par rapport à Twitch, etc. C'était en hausse, et tu me l'avais reconfirmé toi avec tes données internes aussi, donc c'était pas du tout quelque chose d'attendu, j'ai envie de dire. Non, c'est sûr. Et pour la petite histoire, parce qu'on va en parler, mais pour la fin de la HGC, fin 2017, on discute avec Sam sur les budgets et on est toujours dans cette optique de ok, comment est-ce qu'on optimise le budget, comment est-ce qu'on fait plus, pas forcément avec moi, mais comment est-ce que déjà, si on a la même somme que l'année d'avant, parce que dans les grosses boîtes, on essaye toujours de demander la somme qu'on a eue avant. C'est difficile toujours de demander plus. Mais déjà, quand on a la même somme que l'année d'avant, on est super content. Donc, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus pour notre argent, Donc, on discute et puis on se dit, bon ils l'ont fait Overwatch pour la World Cup. Ils ont fait une scène unique avec laquelle ils se sont baladés dans toutes les villes où ils ont fait les phases de poule. Ils avaient un desk, ils avaient une stage. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une stage Heroes dont on se servirait pour tous les événements offline? Donc il me dit écoute, je te mandate, t'aimes bien les appels d'offres, comme si voilà, pas du tout, mais bon, voilà, j'en avais fait plusieurs. Il me dit regarde donc je suis rentré en discussion avec DreamHack et ISL tout particulièrement. On avait un montant qui était assez élevé, donc pour une scène unique avec caster, avec tout un dispositif, donc pareil, tout est numéré dans l'appel d'offres, et sur un deal qui était valable 2 ans. Donc on était parti nous pour l'expansion et l'amélioration, et dans les discussions aussi avec Sam, on se laissait rêver en se disant à terme la GC EU ça sera produit en Europe. Vous ferez vos journées classiques dans le bureau, dans le studio NA, et puis nous on fera notre journée le vendredi, samedi, dimanche, on sera au studio européen, parce qu'il y avait aussi pas que Heroes, il y avait les autres, tous les autres. Quand on a la chance d'être bizarre et d'avoir un portfolio de franchises où il y a tant d'e-sport, on se dit si nous on avait notre propre studio, quand on passe par un prestataire, quand on n'a qu'une seule franchise, c'est moins cher que d'internaliser. Mais quand on a plusieurs produits et qu'on peut maximiser, qu'on peut avoir du contenu, utiliser l'espace et le studio quasiment en rotation parfaite toute la semaine, c'est intéressant d'avoir un studio. On voit qu'il y a Carnage dans le chat. OTP a une stratégie dans le sens où eux, ils ont pas un contenu qui couvre toute la plage horaire, mais du coup, ils vont occuper l'espace avec de la rediffusion. Mais pour eux, le studio, il coûte pareil que, le loyer est le même que tu sois. Peut-être que, les casters, ça va coûter, l'équipe de prod, faut les payer, tout ça, mais le loyer en tout cas et le matos que soit t'as payé, soit t'as loué, lui, il bouge pas. Que tu t'en serves 4 heures et que tu fasses des rediffs pour le reste de la semaine. Le prix sera le même. Donc si tu arrives à l'utiliser pour un autre produit e-sport sur lequel tu as vendu des espaces publicitaires différents parce que c'est un autre produit, ça peut être plus intéressant.
Donc voilà, on avait ce genre de discussion là. Donc pour nous, Sam, moi et tout le reste de l'équipe e-sport, Heroes e-sport, on était dans une bonne dynamique, quoi. Comme tu le dis, avec les chiffres qui montent, avec des bons retours, avec un produit qui était propre. Voilà, je veux dire, on avait de la compétition, on avait des beaux événements. Le partenariat Twitch nous permettait ça nous faisait des rentrées d'argent entre guillemets. Parce que voilà, on faisait une allocation pour chacune des franchises, récupérer une partie du gâteau qui était assigné. Il y avait plusieurs paramètres pour assigner. Bon, on s'en moque un petit peu de savoir qui avait quelle portion du gâteau, mais en tout cas, ça nous permettait de vachement réduire le coût du budget, quoi. Donc on se réveille à se dire bon bah là il faut qu'on fasse des efforts encore, qu'on trouve d'autres sponsoring et peut-être qu'on sera à l'équilibre. C'est un peu le rêve de tous les sports, tu vois. Riot en a parlé il y a pas longtemps. Ils ont avoué que pour l'instant l'e-sport n'avait pas rapporté un seul dollar. Ils sont toujours à perte, mais c'est ok pour eux parce que c'est une stratégie. Parce que c'est la vitrine, ouais, c'est du marketing en fait. Voilà, ils le vendent comme du marketing. Il y a plein de choses qui se passent via l'e-sport pour League. Rien qu'on a parlé tout à l'heure de KDA et autres, voilà, c'est un levier pour plein d'autres choses. Donc c'est ok, c'est une stratégie d'entreprise et c'est volontaire. Mais il y a aussi un monde où, tu vois, chez Blizzard, si on avait un meilleur Twitch deal et quelques sponsors, je dis quelques sponsors, des bonnes sponsors pour Heroes eSport, on pouvait être à l'équilibre. Et ça, c'est un peu le rêve quand tu es dans ta grosse boîte, que tu es à l'équilibre, que tu rapportes, que tu ramènes autant que tu coûtes. Alors je dis ça, c'est vrai et c'est pas vrai parce que ça compte pas les salaires des gens qui travaillent dessus. Et là, si tu commences à compter les salaires de tous les gens qui travaillent sur le produit Heroes eSport, on aurait quand même été dans le rouge. Parce que directement, indirectement, ça fait beaucoup de headcount quand même, enfin beaucoup de ressources humaines. Mais en tout cas, sur le papier, sur le budget de fonctionnement, ce qu'on appelle le budget de fonctionnement, on aurait pu être à l'équilibre. Et puis c'était un des objectifs qu'on s'était fixé avec Sam. Et il faut pas oublier l'apport mercantile, et le marketing tout simplement, hein, la mercatique que ça apporte l'e-sport. Et ça, on va peut-être en reparler après aussi, mais c'est vrai que j'ai la sensation que Riot, à ce niveau-là, se rend beaucoup plus compte de la vitrine qu'est l'e-sport que par exemple Blizzard à certains moments. Mais en tout cas, donc, on arrive sur les AGC Finals. Il y a plein d'anecdotes très très intéressantes, en tout cas pour le stream français. C'est vrai que c'est la BlizzCon, même si on n'est pas sur le format du MSB, on en a déjà parlé. Donc le premier mondial se passe super bien. Le deuxième, on l'attend. Moi, je me rappelle, j'ai revu encore les assets, tu vois, pour préparer tout ça. Les assets, je pense que... D'ailleurs, je vais citer Carnage qui est dans le chat. Je lui avais posé, parce qu'on se connaissait, donc je lui avais posé la question de ce qu'il pensait par rapport à son analyse professionnelle du contenu de Blizz Heroes FR. Par rapport à ce qu'on avait, les moyens qu'on avait, etc. Là qui nous casse du sucre sur le dos, alors c'est parti. Ah non, justement. Il considérait que le Blizz Heroes FR était probablement la meilleure production possible par rapport à un stream online, tu vois. Par rapport à un cast online, ce qu'on proposait était assez exceptionnel, donc moi ça m'avait fait vraiment très très plaisir. Et du coup, je te laisse en parler parce que je suis désolé, je te fais parler, mais c'est vrai que... c'est bien aussi que je fasse des pauses, mais du coup, toujours cette même année, toujours les mêmes restrictions budgétaires étaient prévues, maintenant je m'en souviens, une des lignes qui était prévue, c'était de se dire, on avait pris compte de ce que vous nous aviez dit pour avoir les streams sur place, et avec Charo, on avait dit, on garde du budget de côté pour que les SGC Finals, on envoie les Allemands, les Russes et les Français sur place, où ils auront chacun un desk, et ils feront le cast depuis là-bas, ce sera dans l'ambiance, ce sera super, voilà, donc je suis pas là pour te retourner le couteau dans la plaie, mais du coup c'est un des trucs qui a dû sauter, et donc on l'a coupé, mais j'avais quand même cette volonté, sachant en plus que pour moi c'était sûr que c'était vraiment la der des der à ce moment-là. Je me suis dit on va faire un truc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un truc un peu plus shadé, pour marquer l'événement, que c'est les GC Finals,
Puis surtout que c'est toujours dans cette optique de se dire, vu qu'on savait pas, de toute façon il faut qu'on fasse un truc cool parce que l'année prochaine il faut qu'on demande plus de budget et donc il n'y a pas de raison. Juste, je vais t'interrompre 2 secondes. Tu m'avais même parlé, je me rappelle à l'époque, que ça marchait plutôt bien les regional streams, que tu avais réussi à prouver le succès des regional streams à tes supérieurs et autres. Et que du coup, tu parlais même d'augmentation en fait, de plus de budget, d'allocation. Plus de budget dans ce qu'on avait soumis à approbation, il y avait plus de budget mis pour les. Parce que justement, on avait fait avec Chao un travail d'analyse, de montrer que les chiffres montaient pour chacun des streams et que voilà la valeur que ça rapportait. On avait aussi, c'est un truc tout con, mais c'est un peu manipuler les datas, mais on regarde combien ça nous coûte de produire pour de l'anglais. Le coût par minute, et tu fais le coût par minute pour une autre langue. Alors c'est un peu, on a fait des calculs un peu d'apothicaire parce que tu vois, tout ce qui est la location du matériel, les caméras, tout ça c'est imputé au stream anglais. Ça serait facile de l'enlever pour le stream français et de dire ah bah non mais les Américains ont déjà payé une fois, donc tu fais un peu du prorata parce qu'on avait accès à toutes les lignes de budget, mais en prenant tout en compte, on était quand même à un coût par minute produite inférieur. Alors le viewership est pas le même, ça on est d'accord, mais en tout cas, il y avait certains éléments qui permettaient de dire c'est quand même efficient de faire un truc dans d'autres langues parce que voilà, ça apporte quelque chose d'autre. Et le coût par rapport au coût anglais est inférieur. Et donc du coup, ce John qui était donc le chef de produit, il m'avait dit ça a du sens, ok, combien tu veux. Donc on avait augmenté, donc on gardait de mémoire dans les projections, on gardait que les 3 streams. Parce que les autres streams, les autres langues, on n'avait pas vu d'augmentation notable au cours de l'année qui justifiait un passage à une chaîne complète. Et puis il y avait aussi d'autres contraintes par rapport, que j'expliquais tout à l'heure, à la langue et la modération et autres. Il y a certains où on n'a pas beaucoup d'agents qui parlent cette langue-là. Et du coup, si ce mec-là, son planning, c'est pas les week-ends, on n'aura jamais personne de dispo. Donc il y avait d'autres contraintes internes qui s'imposaient à ça. Mais du coup, en tout cas, on avait effectivement plus de budget. Les lignes de budget étaient plus importantes pour les regional streams pour l'année d'après. Et donc du coup, pour ces finals, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas les envoyer là-bas, on peut pas faire un truc offline, essayons de faire un truc avec une qualité prod un peu plus élevée. Et je tourne la tête, puis je vois l'open space dans lequel je suis, puis je me dis, en fait, la BlizzCon c'est le week-end. Il n'y a personne. Il y a la moitié du département qui va partir à Anaheim pour supporter l'événement sur place. Ça va faire beaucoup de vide. On est dans les bureaux de Blizzard. Il y a de la déco de dispo. Il y a une connexion de fou. Il peut y avoir, si besoin, mais il n'y en a pas eu besoin, mais on aurait même pu avoir une battle box. Enfin, on a l'infrastructure, on est sur l'intranet Blizzard, donc on peut avoir une connexion directe avec le truc sur place sécurisé et tout machin. Je me dis, est-ce que ça permet d'économiser un peu de budget aussi? On n'a pas besoin de louer une salle ou voilà. Comme je disais tout à l'heure, le loyer est déjà payé des bureaux Blizzard. Donc on se dit, allez, c'est parti. Donc je contacte, avant de contacter, je fais le tour. Je fais le tour de la sécurité des bâtiments pour dire est-ce que c'est ok d'avoir des personnes extérieures sur le week-end, de temps de nuit, qui sont là, est-ce que ça va rajouter des coûts en termes de sécurité, tout ça? Si oui, voilà, j'ai un budget qui est alloué pour ce truc-là, donc est-ce que ça va empiéter sur mon budget ou est-ce que quelqu'un d'autre a un peu de budget qui peut me prêter, enfin ce genre de choses-là. Puis je vais voir aussi le DG, je vais dans son bureau, le DG Europe, et je lui dis, voilà, Le directeur général, DG. Directeur général, je lui dis, est-ce que tu as une opposition au fait qu'on fasse un truc Je lui dis, on n'a pas beaucoup de budget et je trouve que c'est un truc. Il me dit, ouais, c'est bon, mais pourquoi tu me demandes ça? Je dis, en fait, c'est que si tu dis oui pour ça, potentiellement, t'as 50 demandes la semaine d'après, tu vois. Tout le monde se dit, plutôt que de louer un truc, on va tout faire dans les bureaux, on transforme des salles de réunion en salles de broadcast et en fait, tu te retrouves avec un va-et-vient de gens de l'extérieur constant et c'est ingérable. Il me dit, non, mais c'est bon, c'est ok pour toi. Les autres, ils auront qu'à demander aussi, on verra. Je dis, bon, ok. Et donc, du coup, voilà, effectivement, je contacte. Je te contacte. Et puis, je crois aussi, à ce moment-là, je me dis pour faire simple. Non, même avant ça, pardon, je suis allé trop vite. À la base, c'était pas censé être dans les bureaux. La toute base, c'était censé être à la BlizzCon. Et ensuite, avec les restrictions budgétaires, j'avais vu avec SAE pour faire ça, pour qu'ils nous prêtent un studio Millennium.
Et ça elle me dit ok c'est bon, ok, donc je me dis bon bah c'est plutôt pas mal, donc je sais plus si on en parle avant ou après. Et puis ça elle me revient voir quelques jours après, il me dit bah finalement c'est mort. Je lui dis mais attends je comprends pas, je vais te la payer là. Il me dit ouais mais il y a un autre truc de prévu plus important, donc Voilà. j'ai Webedia. les boules mais vous êtes cut. Je fais bon bah ok bueno. Donc on se retrouve Il y avait Squeezie en fait. pas sur la paille, mais j'ai ok. Donc c'est là qu'on a toutes ces discussions pour faire ça dans les bureaux. Et on se fait un truc, on se fait un petit coin cosy. Donc je contacte du coup Sigma eSport, GameWard, et je leur dis voilà, j'ai un budget ultra serré. Je suis en contact avec Arnaud, donc le président. Et je dis bon, est-ce que ça passe ou pas? Dis-moi si ça passe pas, je trouverai une solution. Mais est-ce que tu penses que c'est jouable? Et puis bah comme d'hab avec Arnaud et GameWard, quoi, plein de bonne volonté, ouais, pas de souci. Bah écoute, on va faire un truc, on va essayer de faire le plus propre possible. Je t'amène un réal, je t'amène un caméraman. Donc on discute un peu plan caméra, quel type de matos on peut avoir. Moi je vois à droite à gauche qu'est-ce que je peux récupérer. Je vais voir notre équipe merchandising, ce qu'ils peuvent nous filer comme statut et autres pour faire le décor. Ouais, on essaie de faire un truc avec un backdrop, donc un truc en arrière qui fait pas trop moche. Voilà. On fait notre petit truc et puis bah, au final on se fait notre cast dans l'open space où je travaillais en live depuis Versailles, et c'est un très beau souvenir parce qu'il y avait quand même de la valeur ajoutée d'être sur place, et que ça s'est fait à budget moindre, et c'était encore une fois le hashtag passion, quoi. C'était des gens qui avaient la niaque, qui avaient l'envie de faire un truc bien sans forcément beaucoup de moyens, et le résultat final est cool, et vraiment alors c'est sûr c'est pas du 1080p, c'est pas C'était 1080p en l'éclairage, plus. on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, mais voilà, pas à rougir de ce truc là, et je me disais on finit l'année 2018 sur une bonne note. Je montre que malgré les coupes budgétaires et autres, les codes de la débrouille, on peut faire des trucs cool, et je me dis que voilà, l'année 2019, c'est Shao qui va reprendre du coup, parce qu'à ce moment-là, je sais que je ferai pas partie de l'aventure, mais je me dis voilà, Shao il a les armes pour dire voilà, on est capable de sortir les doigts, l'équipe Heroes Esport, et même s'il y a des difficultés et des petits dodanes sur la route, et on continue d'avancer. Et l'année 2019 s'annonçait plutôt positif du coup. Ce qui est, moi je tiens à le dire d'ailleurs parce que c'est vrai que comme j'ai parlé d'avant de la rivalité Millennium Game Ward, à ce moment-là c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté ennemi entre guillemets. C'est vrai que les AGC Finals montrent aussi que une collaboration était possible, et c'est vrai que c'était pour le coup là-dessus j'ai rien à dire, au contraire ils ont été exceptionnels en termes de tout l'enrobage en fait de tout ce qui va autour du stream. Ça avait été du travail très très positif, où on avait j'espère, ça c'est pas à moi de le dire, hein, c'est aux viewers, c'est à toi-même qui était le responsable de ça, de savoir si ça avait plu, mais en tout cas j'avais eu beaucoup de retours positifs, et c'est vrai que ça avait été assez exceptionnel ce cast, et d'ailleurs c'est ma bannière YouTube et Twitter, parce que moi aussi j'en conserve un super. Ils avaient géré aussi tout ce qui était travel accommodation, et vous avez géré les repas, l'hôtel de mémoire, et le transport aussi, donc ils avaient pour vous deux et pour le reste de l'équipe aussi technique, donc le réalisateur et le caméraman. Et pareil, Gaël, le réalisateur, super, et vraiment sur toute la prep de l'event, les assets graphiques, on avait préparé des trucs en amont pour tout ce qui était les vidéos qui allaient être diffusées, j'avais fourni en amont pour qu'on soit pas entre guillemets en esclave du main feed, qu'on puisse faire nous-mêmes notre propre show à notre propre rythme. Donc c'était vraiment. Et Grunia avait super bien bossé encore. On n'était pas esclave d'un clean feed, on était vraiment maître entre guillemets de notre destin. Et c'était vraiment cool à ce niveau-là. Et voilà. Et on avait des assets exceptionnels. Un peu de l'inventivité de broadcast, mais du fait qu'on était dans les bureaux, j'ai eu les demandes pour avoir les fichiers, vu qu'ils n'allaient pas sortir du bureau, tout ça, c'était sous ma supervision parce que j'étais là. C'était beaucoup plus simple, quoi. Je veux dire, j'ai eu beaucoup moins de résistance pour ouvrir toutes ces portes-là et pouvoir proposer un truc quali pour un budget, mais ridicule. Mais ridicule, je sais même plus de combien on parle, mais c'est même pas 5000 €, enfin c'était tout petit, quoi. On a fait un truc, le rapport qualité-prix il est imbattable, quoi. Lidl, ils sont là, ils sont blancs, quoi, quand ils voient ce qu'on a fait, et ils s'alignent pas, quoi. On est mal, patron, on est mal.
Voilà. Mais du coup, on finit sur cette note-là de 2018 et puis on a des discussions autour du budget, mais on n'a pas de budget, on n'a pas de retour de budget et ça nous inquiète pas plus que ça parce que C'est il y a normal. même des années où Blizzard, le Oui. budget, on marche sur la tête, hein, mais le budget de l'année, par exemple 2018, est validé en 2018. Genre, on est à crédit pendant plusieurs mois où les gens ils bossent sans avoir un budget validé, où ils dépensent, ils font des OP, des machins, et c'est genre février-mars où le budget de l'année courante est validé. Et du coup, ben, vu que c'est déjà arrivé par le passé, nous on est en 2018, c'est novembre, c'est la BlizzCon, personne nous dit rien pour le budget, on se dit bon bah c'est comme une autre année quoi, on va bosser à crédit, on va considérer que c'est ok, et puis advienne que pourra. Et c'est là où effectivement, fin 2018, bah, on commence à avoir des retours euh, pas bons dans le sens où on nous dit ouais, il va peut-être falloir couper. Ah, ok, couper combien? Puis on commence à dire ouais, couper 30%. Ah, tu commences à te faire ah, ok, 30%. Tu dis bon, c'est Heroes, c'est quoi? Tu vas voir tes collègues d'autres franchises, tu dis ça coupe? Ah, ça coupe. Ah, tu dis ah non, ok, donc c'est tout le monde qui coupe, ok, bon bah c'est l'entreprise, ils se portent un peu moins de focus cette année, il y a peut-être d'autres sorties ou voilà, on sait pas, ils ventilent le budget ailleurs, ok, bon, donc on commence à, je reprends tout le produit, tout le programme, et je me dis ok, 30% moins, comment on fait? Donc je garde les regional stream, l'augmentation, tout ça. Mais du coup, L'augmentation, j'adapte juste le format, donc on a changé. Ouais, l'augmentation des regional stream continue malgré la baisse de voilà, budget. moi, dans le budget que je ressoumets Ça c'est important. baissé, elle est toujours là. Bon, c'est facile, c'est moi qui fais le budget, donc c'était voilà, je mettais le montant que je voulais. Et du coup, je suis obligé d'adapter le format. Donc, en toute transparence, le format avait un peu évolué, c'est-à-dire qu'on était plus qu'à 6 équipes par région majeure, parce qu'en fait, on n'avait plus le budget pour maintenir 8 équipes avec les joueurs. 8 équipes fois 4 régions majeures. Ça rentrait pas dans le budget. On voulait garder des événements offline. Donc tu vois, j'avais Et c'est commencé soit événement des événements offline, offline à me soit dire bon bah on va repasser par Star Ladder, on va faire des Western Clash en Ukraine, c'était pas cher, donc toute une tambouille. Enfin c'est un travail un peu de fourmi parce que j'avais réduit le coût pour chaque journée de broadcast. Donc je savais pour chaque jour où on diffuse combien ça nous coûte en termes de budget. Donc comme ça on pouvait savoir, ok, parce que quand on embauche les gens, on embauche un caméra opérateur, on l'engage pour la journée. Qu'il fasse 2 heures ou 8 heures aux États-Unis, bon, eux, ils font quand c'est salarié, c'est pas payé à l'heure, c'est un salaire fixe comme les cadres autonomes en France. C'est peu importe la durée du travail par jour, c'est payé pareil par jour. Donc là, il fallait maximiser. Donc on changeait un peu le format, on mettait plus de matchs. Enfin, je ne me souviens plus exactement la tambouille parce que ça remonte à quelques années. Mais voilà, il y avait vraiment. J'avais dû couper un peu des choses, mais le cœur du programme et de la philosophie restait tel qu'elle était. On avait l'Open Division, le SGC, il y avait moins d'équipes, il y avait toujours les événements offline, il y avait toujours les Regional Stream. Et ça rentrait pile poil. Genre j'étais pas à l'euro près, mais tu vois, j'étais à 1000 euros près dans le truc. J'étais là, fou, c'est passé, ok, donc on soumet. Sam voit le truc, il me dit putain merci, super, nickel, tu sauves le truc, on peut continuer, bon on verra, ça peut pas réclamer du budget encore un peu en plus pour essayer d'arrondir les angles, mais c'est cool. Et puis bah moi j'étais déjà dans mon nouveau poste. Et j'apprends un matin, on contact et on me dit ouais, on va annoncer ce soir, GC est terminé quoi. C'est quoi cette blague? La dernière fois que j'ai entendu parler, c'était une petite réduction budgétaire et là tu me dis full cut. Je crois que c'était Chao qui me dit ouais, full cut, comprends pas. Et tu peux peut-être rappeler la journée. Ouais, il y a eu des coupures aussi et tout. Je me dis mais c'est quoi ce délire? Et pas d'infos quoi. Donc on était dans le noir jusqu'à ce moment-là et du coup c'était, je me souviens, c'était le jour de l'anniversaire de Chao. Donc voilà, donc joyeux anniversaire. Donc lui il est resté, c'était vers 18-19h l'annonce et il est resté donc le jour de même. son anniversaire dans les bureaux à La Haye pour tanker
toute la merde qui s'est pris sur le réseau et machin, parce que voilà, hein, cible facile, on va tirer sur le messager. Donc voilà, il a tanké bien fort et moi j'étais là de loin, c'est chaud, incompréhensible du jour au lendemain, aucun signe avant-coureur, tu vois, que ce soit de la part des devs, de la finance ou autre. Donc c'était, voilà, ça a été la surprise vraiment pour tout le monde et on a eu entre guillemets de la chance, nous on l'a su le jour d'avant quoi. Parce que ça, c'est Pour moi, le jour même, quoi. J'ai appris le matin même que le soir, c'était terminado. J'ai eu super du mal à mettre la main sur le communiqué de presse. Parce que direct, j'ai dit, mais envoyez-moi ce que vous allez envoyer, là, je veux voir c'est quoi le. Et du coup, c'était tellement secret et machin que même les gens du côté relations presse, ils n'avaient pas accès. Ils me disent, bah non, on n'a pas d'infos. Pour l'instant, on attend que les US se réveillent pour nous envoyer les trucs. Enfin, c'était un truc, mais ouais, c'était un cauchemar. Tout le monde avait l'impression d'être dans un cauchemar et que c'était pas la réalité, qu'on allait se réveiller, qu'en fait, c'était une blague, c'est bon. Mais non, non, ça se déroulait sous nos yeux. quelque chose d'assez extrêmement important à mon sens, parce que suite à ces annonces, moi j'ai dû tanker aussi des trucs, et il y a eu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'idées reçues sur la fin des HGC, notamment des pseudo-journalistes invoquant que c'était prévisible, que c'était évidemment logique, des mecs qui ne suivaient absolument pas l'évolution d'Heroes, qui ouvraient la bouche en disant que c'était évident, etc., etc. Enfin, c'est aussi pour ça que je te remercie énormément de participer à cette antenne, parce que c'est pas... Enfin, faut aussi rappeler que t'es pas n'importe qui, on va dire, dans le projet, quoi. T'étais directeur... Enfin, tu me l'as déjà dit, t'avais pas le rôle de directeur, mais au final, on voit que dans les actions, tu es directeur e-sport Europe pour Blizzard. Et je sais que beaucoup de gens ont fait les vautours avec cette news en mode c'était prévisible, blablabla, blablabla, blablabla. Et le pire, c'est que moi, en plus, bah, je suis sous NDA avec Blizzard sur certaines informations. Et c'est très compliqué pour moi de dire, bah en fait, toutes mes sources, et elles sont internes, elles sont plus solides que vos sites à la con, tout le monde est surpris en fait. Tout le monde est surpris, donc non, c'était pas prévisible. Et au contraire, le budget, pour nous en tout cas, il était en augmentation. Donc c'est clairement pas... et puis ça avait été validé de ton côté, enfin genre tu le disais par ton supérieur et autres, donc c'était du dur quoi, c'était pas que... Voilà, après on est que le département e-sport, on n'est pas le département finance qui validons les budgets, donc on soumet un budget prévisionnel qui est sujet à modification et à validation des instances supérieures. Mais effectivement, nous, les signes, jusqu'à quelques semaines avant, on commençait à avoir des bruits de couloir de ouais, peut-être falloir couper. On n'était pas sûr, tu vois, j'ai mentionné les 30%, mais c'était pas sûr, donc on avait fait en fonction de ce qu'on avait entendu pour dire bon, bah, on va resoumettre un truc, on sera prêt. Puis moi, tu vois, je voulais partir. Bien, oui. Est-ce que tu peux peut-être En rappeler disant, les bon, raisons bah, je pars, mais la relève est assurée, même si c'est un coup moral ou un coup dans le flanc, on est encore debout, on peut encore faire un round et continuer. Et tu vois, en se disant, bah, peut-être qu'on va réussir à choper un contrat et que du coup, un sponsoring, que du coup, le sponsoring va changer la donne pour l'année d'après. Enfin voilà, tout n'était pas, le tableau n'était pas noir, quoi. C'était, c'est un setback, et voilà, on l'a pris comme tel. Ça fait partie des choses en entreprise où il faut gérer ces frustrations-là, mais on restait quand même, tu vois, pas on va dire confiant, quoi. On se disait, aucun de nous se disait, bah, c'est la fin de Heroes, quoi. Donc ça a été la surprise. Après, bon, bah, on a appris en même temps que en fait la team Heroes du jeu était réduite. Et en fait, d'un point de vue business, tu te mets à la place de quelqu'un qui est tout en haut. Pas forcément un Bobby, mais même on va dire le CFO, donc le chef mec financier, responsable finance, le vice-président finance monde. Bon bah lui, il voit, ok, j'ai une franchise, un jeu, j'ai tant de budget, tant de dev à signer là-dessus, ça me rapporte tant. Ok, à côté, accroché à ça, j'ai un produit e-sport où j'ai tant de ressources, tant de budget, et ça fait tant de views. Bon bah si j'en réduis un, je réduis l'autre. Et puis en fait, il se dit, bon bah attends, je réduis l'un de beaucoup, j'ai réduit le premier, l'équipe de dev de beaucoup. Je sais même pas m'amuser à garder un produit e-sport. Donc je coupe complètement le produit e-sport. Et puis, même si c'est à la limite, c'est même mieux, tu vois, qu'ils aient coupé
qu'ils nous disent un truc du genre en fait vous avez le droit à 30% du budget. Parce que 30% du budget c'était la fin des SGC aussi en fait. Parce qu'il y a un moment où aussi il faut se dire, tous les partenaires avec qui on a travaillé, quand on est passé en marque blanche, j'en connais pas un seul qui te dira oui, je veux bien reprendre le modèle d'avant. Et j'avais déjà eu des discussions avec ISL et DreamHack, et il n'y en a aucun qui m'a dit, parce qu'avant on était donc en partenariat, et ISL et DreamHack ils avaient le droit d'avoir des sponsors, ils en ont eu plusieurs fois sur des événements Heroes, où eux gardaient l'argent des sponsoring qu'ils amenaient sur les événements. Et quand j'aurais dit et un modèle où on retourne à un partenariat, où on vous paye un certain montant, mais tous ils étaient non, on préfère marque blanche, c'est mieux pour nous. Donc avec 30%, on aurait fait quoi? On aurait fait des online cup. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est mieux que ça a été tué que d'avoir. Ça, je suis pas forcément d'accord là-dessus parce que. Voilà, après je peux comprendre ton point de vue, mais moi dans ces cas-là, c'est achever un tétraplégique, tu vois. On aurait été tétraplégique quoi, avec 30% du budget. C'est parce qu'il faut juste se rendre compte, pour que les gens aient un ordre d'idée, c'est que les salaires des équipes, 100 000 euros par équipe par an, il y a 8 équipes par région majeure. On va mettre de côté le budget chinois parce que c'était sur un budget séparé, parce que c'était une entreprise séparée, c'est NetEase. C'est NetEase. C'est ce qu'on appelle une joint venture, donc c'est un partenariat avec une entreprise chinoise, donc c'était sur le budget chinois. Mais pour les 3 régions majeures, donc ça fait 800 000 par région majeure x 3, ça fait 2,4 millions. Voilà. Déjà, rien que pour vous dire juste ça, rien que les salaires versés aux équipes, qui est une goutte d'eau, mais une grosse goutte d'eau dans le budget quand même, mais qui est une goutte d'eau par rapport à tous les événements offline, les coûts de production, le marketing, enfin tout ce qui est autour, c'est déjà 2,4 millions de dollars par an. Donc en fait, si on commence à couper ton budget, tu dis qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je maintiens, c'est quoi ma ligne de vie que je maintiens à tout prix? C'est les salaires des joueurs. Si tu arrêtes de payer les joueurs, est-ce que tu penses que Dignitas, Fnatic et tout, ils vont rester dans la scène? En fait, il y a des fois où c'est mieux d'achever quoi. Faut piquer, voilà, on pique, on va chez le veto, on pique, c'est malheureux, ça fait super mal au cœur, mais c'est mieux que d'avoir un animal qui souffre sur la fin de vie. Sauf que c'est pas pour autant que je suis en accord avec la décision qui a été prise, plutôt l'inverse, mais c'est juste que je préfère ça que ils nous laissent des miettes de budget où tu te retrouves là où c'est la croix à la bannière pour les gens qui restent à bosser dessus, parce que c'est une horreur et que tu te fais incendier de partout, t'as plus aucun support, t'as plus de budget, donc en interne t'es plus considéré, donc tu te retrouves à la traversée du désert quoi. Tu cuis, tu traverses le désert, t'as pas de gourde d'eau et on te dit essaye de marcher le plus loin que tu peux. Voilà, donc personnellement je préfère qu'on achève la bête. Donc il faut revenir quand même sur justement parce que comme tu l'as dit, toutes les licences ont vu leur budget réduit. Je me rappelle d'Hearthstone aussi, qui avait pris pas mal dans les dents et qui avait vraiment dû restructurer le projet entre 2018 et 2019. D'ailleurs, malheureusement, le regional stream français n'est plus de la partie, ce qui est incompréhensible. Mais au final, donc tu parlais justement de la fin, donc parce que faudra quand même rappeler les causes aussi, même si aucun de nous était au courant. Tu disais justement que tu avais été prévenu le jour même, Chao la veille. Moi personnellement, j'étais en plein live quand j'ai appris que les HGC se terminaient. C'était pas un bon souvenir. Et mais au final, il n'y a que l'eSport Heroes qui a été arrêté. Les autres ont vu une baisse budgétaire, mais n'ont pas été arrêtés. Parce que, encore une fois, c'est en corrélation par le fait qu'au même moment, la Team Heroes est réduite. Oui, mais il y a une raison. Pourquoi d'un coup Alors, Heroes of the Storm, toute la phase de développement, ce jeu, c'était un peu l'approche Hearthstone qu'il y avait à tous ses débuts. Donc Hearthstone est un heureux accident, parce que c'est un succès qui n'était pas du tout prévu, et il y a beaucoup de témoignages en interne qui disent que l'équipe Hearthstone au début ils étaient moqués par les autres équipes. Un jeu de cartes ça n'avait jamais marché, blablabla. Bon, quelques centaines de millions de dollars de profit plus tard, je pense qu'ils rigolent dans leur barbe doucement les gens d'Hearthstone, mais
À la base, c'était des parias. Et Heroes a été développé dans cette même optique-là, c'est-à-dire que à la base, on se dit bon bah on prend le moteur de StarCraft 2. On développe pas un nouveau moteur pour un MOBA, on prend un moteur déjà existant. Donc ça veut dire que en termes d'investissement technologique, c'est moins important que de faire un jeu from scratch. Donc on se dit, voilà, on part déjà sur cette base-là et en interne, le jeu, de ce que j'en entends, après voilà, j'étais pas dans la boîte à ce moment-là et encore une fois c'est des on-dit et ce n'est que ma perception des choses, c'est que ça va être un jeu accessible à tous, voilà, pas prise de tête, on veut vraiment rassembler les joueurs, c'est vrai qu'on a des super franchises séparées, il y a très peu de synergie existante entre les différentes franchises. Là, on trouve un moyen, un pont entre toutes, où on peut avoir des personnages de tous les univers, et comme ça, un fan de Blizzard, il peut jouer un jeu avec ses potes où il va pouvoir jouer des persos de tous les univers. Euh, pas, pas de prétention plus haute que ça. Et puis, en parallèle du développement, League of Legends, les MOBA, ça cartonne. Et il y a un moment, apparemment, hein, voilà, j'étais pas là, mais un jour, un mec qui dit on va concurrencer League of Legends. Un mec assez haut. Et donc derrière, bah, c'est là que la machine s'emballe et qu'on embauche, on met les moyens, on met le budget derrière pour que la vision de cette personne-là, je sais pas qui c'est, ou si même si c'est vrai, mais que cette personne qui aurait dit on va concurrencer League of Legends, et ben cette vision se réalise. Donc on fait le très tôt, ils se rendent compte, ok, combien ils ont de joueurs, c'est pas de joueurs pardon, de héros, tout ça, il faut qu'on ait la même chose. Donc ok, on met les moyens, on embauche les devs pour rattraper le contenu. Donc c'est un investissement. À un moment, l'équipe Heroes était la plus importante Et devant Overwatch. de toutes les équipes de devs en termes de nombre de devs. Donc il faut vous dire que Heroes c'était plus de personnes que World of Warcraft qui avait peut-être à l'époque déjà 10 ans d'âge, avec je sais pas combien d'extensions et je sais pas combien de contenus. Voilà, plus qu'Overwatch aussi. Jusqu'à 2018, peut-être qu'il y a eu une petite réduction, mais ça veut dire aussi qu'à un moment, Heroes c'était plus gros qu'Overwatch. Overwatch a son prime, hein. Overwatch étant déjà sorti et ayant du contenu, des cosmétiques, tout ça. Donc, on va être honnête, Heroes ne ramène pas autant que World of Warcraft ou que Overwatch. Donc il y a un moment où tout en haut, la personne elle regarde, elle dit bah attendez, je comprends pas, 2 fois la taille des devs et on rapporte pas autant. On va couper. Et ces devs-là, faut les payer. Toutes les années, on les a payés à travailler sur du Heroes. Bah, c'est du temps où ils sont pas payés à travailler sur une franchise qui va peut-être rapporter plus. Et quand on regarde les choses de manière financière, c'est malheureux, hein. Mais des gens qui sont en haut et dont le métier, c'est leur métier d'optimiser, c'est leur métier de faire plus de revenus. Il y a des gens leur titre, c'est Chief Revenue Officer. C'est le mec en charge des revenus. Il est là pour faire plus de profit. C'est son seul objectif dans la boîte. Il n'est pas là pour faire de la community management ou que le joueur soit content, machin. C'est faire du profit. Donc lui, bah, il regarde les problèmes de ce scope-là, enfin sous cette lumière-là. Est-ce que tu Donc peux il juste... regarde Heroes et il se dit, bah, ok, on a investi tant ces dernières années pour Heroes en marketing, en budget, en ressources. Ça nous rapporte tant. Je dis pas que Heroes est dans le rouge. Heroes peut même, enfin, est bénéficiaire, rapporter des revenus, mais si par rapport à l'investissement qu'on en fait versus d'autres franchises, et ben si on regarde les choses de manière pragmatique, ce mec-là, il se dit bon ben, je cut. Alors, juste, est-ce que tu peux préciser justement, parce que je pense que beaucoup, quand on voit l'atmosphère et le climat actuel, quand tu parles de CFO, de mecs qui ne pensent qu'à l'investissement, etc., beaucoup de gens vont imaginer Bobby Kotick en... Non. Les gens, c'est bizarre. Des Chief Financial Officer, il y en a chez Blizzard, il y en avait même en Europe. Un Senior Director Finance qui était là pour optimiser et qu'on fasse le plus de revenus possible, de profit, c'est dans toutes les boîtes. Un CFO, un directeur financier, un DAF, comme on dit en français, il y en a dans des boîtes beaucoup plus petites. Mais ces gens-là, c'est leur métier. Je peux pas leur en vouloir, c'est son métier. Moi, mon métier, à cette époque, c'était de promouvoir l'e-sport, que le programme e-sport soit le mieux possible avec le budget que j'avais et avec les aides que je pouvais récupérer en interne et en externe. C'était ça mon objectif principal.
c'était mon objectif secondaire, c'était de promouvoir le jeu de manière générale. Donc si je pouvais supporter un peu le publishing, toi, comme je l'ai dit, l'exemple de Probius, faire une annonce d'un héros, c'était un plus, mais ça n'a jamais été requis ou ça m'a jamais été demandé parce que c'était pas mon job. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça dans les grosses boîtes. Chacun a sa mission, chacun a son job, et chacun voit les problèmes ou les situations du point de vue qui lui est attribué par sa description de poste. Et normalement, tu as des gens qui sont un peu au-dessus, qui ont la vision d'ensemble et qui sont capables de dire ça on priorise plus, ça moins, ça va être plus le focus cette année. Et voilà, et c'est la fin de Heroes aussi, et les cuts de l'e-sport. Coïncidence ou pas, ça correspond au départ de Mike Morhaime. Alors, est-ce que tu peux, parce qu'on va parler de beaucoup de choses, je pense d'ailleurs on va faire une petite pause après parce qu'on va attaquer aussi encore beaucoup de trucs, mais tu précises bien justement aussi parce que là ça donne l'impression que Heroes n'était pas rentable. Heroes était rentable, mais juste moins par rapport au montant alloué au développement d'Heroes. Heroes était pas autant rentable, enfin était rentable, mais moins que du Hearthstone par exemple où il y avait peut-être une dizaine de devs dessus et qui était un peu la vache à lait de Blizzard, ou du World of Warcraft, parce que la plupart des gens imaginent que World of Warcraft c'est une équipe qui était encore plus grande qu'Overwatch, mais il me semble de tête que Heroes était la première, Overwatch était la deuxième, genre WoW était même troisième, un truc comme ça. Je crois, après bon, c'est flexible aussi, et puis il y a Overwatch était dans un rythme où il fallait, toi, c'était le truc du moment, donc ils ont beaucoup embauché pour sortir beaucoup de cosmétiques. Tu surfes sur la vague, c'est normal, c'est un peu comme bien sûr. Epic avec Fortnite où ils ont recentré toutes les ressources de l'entreprise sur Fortnite. Tous les gens qui étaient sur des projets autres, ils sont venus bosser sur du Fortnite pour faire du contenu parce que ça générait un fric monstre. Donc il y a une certaine flexibilité, mais j'ai pas tous les chiffres parce que, enfin voilà, j'avais pas d'intérêt non plus à les connaître, de savoir le concours de Zizi qui est la plus grosse, tu vois, ça m'intéresse. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, de ce que j'avais entendu, l'équipe Heroes il y avait plus d'une centaine de développeurs, c'est sûr. Et pour moi, être allé dans les bureaux des devs, il y avait un bâtiment entier, bâtiment 7 de mémoire. Enfin voilà, et tous les gens sur Heroes, il y avait un paquet de monde quoi, parce qu'il y avait énormément de contenu et c'était aussi, c'est pas une mauvaise chose, c'est qu'il fallait beaucoup de devs pour rattraper le retard de héros, tout ça, de contenu qu'il y a dans notre jeu, parce que ce qu'il faut se dire c'est vrai pour la majorité des gens, des jeux, mais les joueurs sont très attachés aux jeux auxquels ils ont passé beaucoup de temps. Et c'est un défi pour beaucoup de publishers et d'éditeurs de jeux d'arriver après, pas après la guerre, mais après sur un marché, pas être le premier, et d'aller choper les joueurs de la concurrence. Soit tu essayes de faire l'acquisition de nouveaux joueurs qui jouaient pas du tout au genre avant, mais c'est très compliqué d'aller chercher des joueurs qui sont ailleurs. Parce que quelqu'un qui joue sur League of Legends depuis la sortie, et qui a mis des milliers d'euros en skin, au fil du temps, hein, pas en une fois, mais s'il fait son calcul, ça dans sa tête, il se dit putain ouais quand même, ça fait plus de 1000 euros. Tu vas lui dire viens sur Heroes, t'as 3 fois moins de personnages et puis tu vas commencer avec 0 skin. Bon, il va peut-être essayer le jeu, tu vois, et puis le premier jour où il se fait casser les dents, il retourne sur League parce que non mais quand même j'ai investi beaucoup de temps, je maîtrise le jeu. Et c'est pareil pour tu vois hein, l'effet de mode, tous les MMO là qui sortent là. Hein, New World là qui est sorti, où là il y a eu la grosse hype du lancement, les OPSP, tout machin, tout le monde est dessus, puis en fait tu te rends compte que t'en as tellement chié à monter tes 17 persos level 70 sur World of Warcraft qu'en fait tu dis non mais finalement je vais retourner sur World of Warcraft, c'est de la merde, je crie tous les 2 jours sur les développeurs mais quand même j'ai tellement investi dans le jeu, si je calcule ça fait 10 ans que je joue à 15 € par mois, tout l'argent que je leur ai filé, je vais quand même en avoir pour mon argent. Donc il y a ce biais cognitif là, parce que l'argent il est perdu de toute façon. Et c'est des biens digitaux, donc tu n'auras jamais quelque chose de matériel par rapport à cet argent. Mais le joueur, pour lui, dès qu'il y a la moindre difficulté ou dès qu'il y a un problème, un bug ou machin, toi dans New World, il y a plein de gens qui sont partis parce que il faut vraiment quand tu essayes d'aller chercher, braconner les joueurs de la concurrence, il faut que tu aies un produit de fou. Qu'il n'y ait pas de bug, que tu tiennes toutes tes promesses, que tu aies un contenu de fou. Et il faut arroser les joueurs avec des trucs gratuits au début. Parce que dès le moment où ils vont se rendre compte que l'investissement potentiel qu'ils devront mettre dans ton jeu ne compensera pas ce qu'ils ont déjà payé ailleurs ou investi ailleurs en termes de temps, ils y retournent. Donc pour Heroes, c'était ballsy de dire on va concurrencer League.
on se disait avec la force des franchises, enfin voilà, tous les personnages bizarres, tout le cachet qu'on a auprès des joueurs, on va faire un jeu cool. Et il y a voilà, il manque pas grand chose, je pense, pour Heroes pour avoir été capable de complètement détruire League. Quand on voit par rapport à la durée des parties qui sont plus courtes, il y a plus d'action, ça met vachement en avant le jeu en équipe. Et Après, la stratégie c'est aussi. peut-être aussi La macro. le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas assez de mise en avant du skill individuel. Ce qui est plus le cas dans Dota, et beaucoup plus sur League. Hein, quand on parle des fakers et autres, on sait c'est parce qu'ils sont capables de 1v9. Et on le voit aussi beaucoup dans le. Enfin, ça se confirme avec le jeu comme tous les Battle Royale. C'est que le Battle Royale, c'est dire je suis meilleur que 99 autres mecs. C'est l'envie d'être meilleur que les autres, quoi. Et de prouver que t'es meilleur que les autres. Pas avec les autres, mais meilleur que tous les autres. Et dans Heroes, le potentiel de carry en solo, il y a que des joueurs comme Rich, tu vois, qui pouvaient dire qu'ils font vraiment la diff à eux tout seuls dans l'équipe, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Alors que dans les autres jeux, un mec qui est beaucoup plus fort que le reste de l'équipe, il prend un perso un peu pété et il roule sur la game. C'est un truc que t'as pas dans Heroes. C'est peut-être qu'il a manqué, c'est peut-être pas ça, tu vois. C'est encore une fois, c'est mon avis personnel. Mais il se trouve qu'il manque un petit truc. Il y a beaucoup d'avantages dans Heroes qu'il n'y a pas dans les deux autres. Mais il manque un petit truc pour faire que il y ait cette accroche-là avec les joueurs compétitifs et les joueurs qui veulent prouver qu'ils sont meilleurs que les autres, ils soient collés au jeu et qu'ils soient restés à jamais. Après, faut pas oublier aussi qu'Heroes, comme tu l'as dit, est arrivé après. La plupart du temps, l'analyse qu'on entend, c'est Heroes est sorti trop tard. Moi perso, j'ai une analyse un peu plus différente parce qu'effectivement, Heroes arrive après. Comme tu l'as dit, c'est très compliqué de concurrencer le marché. Mais on a des contre-exemples aussi de jeux qui sont arrivés aboutis, comme tu le dis justement, et qui du coup ont concurrencé potentiellement pendant un temps ou durablement. Mais Fortnite n'était pas le premier Battle Royale. Par exemple, pour le Battle Royale, League of Legends n'était pas le premier MOBA. Starcraft n'était pas le premier RTS. Warcraft n'était pas le premier RTS. Diablo n'était pas le premier hack and slash. Et ça a toujours été le succès d'ailleurs de Blizzard à ce niveau-là. Réussir à casualiser, de rendre d'étendre plus facilement l'accès à certaines. Hearthstone n'était pas le premier jeu de cartes aussi. D'étendre ça. Et moi personnellement, Heroes, je pense avoir quand même un peu d'expérience aussi dessus. Et c'est vrai que la plupart des gens oublient qu'Heroes est sorti trop tôt également. Le lancement d'Heroes a été une catastrophe. C'est sûr. Après, c'est ce qu'on appelle le time to market. C'est à quel moment tu lances ton jeu. Est-ce que tu essaies de choisir le meilleur moment pour lancer le produit, et il a été décidé qu'il fallait lancer le produit à ce moment-là parce que sinon il y allait avoir trop de retard, ou les deux autres allaient être trop implantés et il y aurait trop de retard. Et du coup, effectivement, il est sorti. Et pour tout ce qui est l'aspect compétitif, du coup, voilà, on en a pâti pendant plusieurs années parce que le jeu n'était pas e-sport ready, entre guillemets. C'est ce qu'on disait au début de l'interview, le fait que par exemple on doit passer par des sites tiers pour faire les bans, pour faire juste la draft, et qu'il n'y ait pas de ban au bout d'un an et demi quasiment en solo queue pour un jeu compétitif, c'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont redécouvert Heroes avec la 2.0. En disant, ce qui était en 2017 du coup, en disant c'est incroyable, en fait le jeu est trop bien, etc. Alors que quelqu'un qui a joué du début à la fin Heroes, la 2.0 c'est juste du cosmétique en fait, hein, puisque toutes les features de gameplay, elles sont aussi important pour se rapprocher du modèle de League. Mais il était déjà free to play, alors qu'avant c'était un modèle boîte Heroes. Et c'est peut-être aussi ça qui a freiné il était free to play. Le début aussi, peut-être. Heroes était free to play au départ, c'est juste que tu pouvais acheter la boîte à un certain prix pour avoir un nombre de persos, mais c'était déjà un free-to-play. Oui, ouais. C'est le passage en coffre qui était différent. Pardon, je me suis mal exprimé, mais ça c'était. Il y avait ce sentiment en tout cas de perception que il y avait une barrière d'entrée monétaire, tu vois, pour acheter tes héros, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Surtout que c'était de l'argent réel. Tu l'as un peu dans League aussi maintenant. Enfin, je veux dire, tu t'achètes tes héros avec. Des orbes bleus là, tout ça. Mais bon, si tu joues un peu régulièrement au jeu, quand il y a un nouveau héros, t'as assez pour le racheter, donc t'as pas besoin de dépenser d'argent pour avoir accès au héros. Et c'est encore une fois, c'est oui, League. Si on commence un compte au jour d'aujourd'hui, il faut acheter.
Mais faut toujours se rappeler que Heroes est sorti après League et que du coup bah, les gens avaient déjà plusieurs centaines d'heures de jeu sur League et donc avaient déjà débloqué tous les champions. Sans avoir forcément à payer. Que du coup bah, il faut se redire que est-ce que je me reprojette à refaire la même chose dans un autre jeu. Pour illustrer ça, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec Chap, qui était à l'époque chez Eclipsia et que je salue d'ailleurs, et qui est aujourd'hui chez Solari. Et j'en avais parlé avec lui lors d'une Lyon eSport et je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il me troll pas mal quand je lui ai dit que j'étais sur Heroes. Et je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. Il m'avait dit justement au contraire, je m'attendais à me faire troll comme pas possible. Parce que généralement, tu dis que t'es Heroes, instantanément, c'est MDR, Dead Games, ça, tout ça. Et il m'avait dit, putain, force et courage parce que. Enfin, il avait dit un truc comme ça, hein. Mais il avait dit que. C'est bluffant parce que moi, personnellement, je pourrais pas passer à un autre MOBA, quoi. C'est pas possible, c'est trop compliqué de tout réapprendre, les sorts, les persos, tout ça, tout ça. Et ça, je m'en souviens, et c'est vrai que ça illustre pas mal ce que tu disais concernant le fait que c'était. Se lancer dans un nouveau jeu, ça peut être un peu parfois technique quand on a notre zone de confort, on va dire, sur un autre jeu. Qui est renforcé par l'argent que tu as investi et le temps que tu as investi et aussi ta friend list dans le jeu. Oui, tu vois, ça t'as c'est vraiment super beaucoup de important, relations ça. sociales dans un jeu, le quitter pour un nouveau jeu et amener tes potes aussi, c'est. Alors, tu vois, il y a eu des programmes côté bizarre pour essayer de refer a friend, recommander un ami pour que quand tu ramènes quelqu'un, il ait accès à des persos et tout, qu'il ait débloqué, justement pour essayer d'amener les groupes d'amis qui sont formés sur certains jeux, amener ces mini-communautés, ces micro-communautés dans les nouveaux jeux, mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est pareil, c'est des choses, tu vois, c'est des considérations que tu as en tant qu'éditeur, publisher, mais qui, du grand public, on se pose jamais ces questions-là, tu vois, c'est de se dire quelle est la psychologie des joueurs, quel est quelle est la quantité de trucs gratuits qu'il vaut le filer sur tant de temps pour qu'il soit accroché, pour qu'il reste au jeu, pour qu'il retourne pas dans son autre jeu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ces questions-là qui sont au cœur de certains jobs chez Blizzard et chez d'autres publishers, de la rétention de joueurs, l'acquisition et ce qu'on appelle le win-back, donc les gens qui sont partis ailleurs, comment est-ce qu'on les récupère, comment est-ce on les cible au niveau marketing pour qu'ils reviennent. Alors, je pense, parce qu'on n'a pas non plus fini concernant la BlizzCon 2018, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui vont arriver sur les deux sujets qui sont à la suite. Concernant la BlizzCon 2018 et aussi les raisons concernant la fin d'Heroes of the Storm. Du coup, je te propose, parce que là ça fait un petit moment quand même, qu'on fasse une petite pause de 5 minutes, histoire de se réaérer un petit peu et de réapprendre, parce que là on va attaquer des sujets qui sont très très cool, hein. On a déjà bien attaqué le sujet pas cool, mais on va continuer aussi parce que mine de rien, la fin d'Heroes, ça a été peut-être assez froid, je pense, pour certains dans l'analyse. On va dire que c'était logique pour un responsable financier de se dire qu'il y avait une baisse. Donc je vais mettre la problématique comme ça, on a un fil pour après la pause, mais y avait-il pas moyen tout simplement de baisser plus que de couper autant. Donc peut-être qu'on peut déjà y réfléchir et on se retrouve juste après. Petite pause de 5 minutes, pas plus je pense, et on se retrouve juste après pour la suite des sujets. Donc la fin chez Blizzard, place d'Activision dans l'entreprise, des controverses, futur de Blizzard, et questions-réponses. Donc à tout de suite. À tout de suite.
Just one more match. Excellent.
Et on est de retour. Alors, comment j'adore parce que je vois le chat évidemment qui dit qu'on a attaqué que la moitié. On a attaqué que la moitié. Il va falloir. On a fait la majorité du oui, truc quand même. oui, Parce quand que certes, les autres sujets sont intéressants, mais j'ai moins d'expérience et moins d'expertise. d'anecdotes à raconter. Donc normalement, ça devrait. De toute façon. On peut pas tenir aussi longtemps que la première partie. Je sens que ma voix déjà, voilà, c'est pas mon métier. J'aime bien m'entendre parler, mais il y a des limites. Donc là, on sent que ma voix commence à me dire, t'es bien mignon, mais à un moment, je vais m'éteindre. Et pour la VOD, pour ceux qui ne seront pas, qui ne regarderont pas en direct, là on fait en un bloc, hein, donc c'est épuisant, on va dire pour Fabien qui est pas forcément dans son domaine d'expertise non plus, donc rester aussi conciliant et empathique. Je pense que le sujet de la journée, je pense que c'est l'empathie. Parce que parfois on a tendance à aller très vite, trop vite dans les remarques, dans la critique, sans se rendre compte de tous les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière. Et je pense que tu nous l'as plutôt bien montré sur la première partie. En attendant, revenons un petit peu sur 2018, les raisons aussi de la clôture d'Heroes of the Storm. Alors tu les as pas forcément et personne en dehors de certains responsables l'ont sous les yeux, mais faut rappeler un petit peu le contexte. BlizzCon 2018, tous les signaux sont au vert pour Heroes of the Storm. En tout cas, voilà ce que j'allais dire. J'ai pas toutes les données. Bien sûr, voilà. bien sûr. En tout cas pour e-sport, oui. Pour la partie e-sport, tout est dans le vert. Et BlizzCon 2018, BlizzCon qui normalement sur le papier est une petite BlizzCon en termes d'annonces. Pas grand chose à se mettre sous la dent malheureusement. Il y a eu je sais plus si BFA est annoncé à 2018. Bah non. Ouais. Attends, bah non. Si. Elle est sortie l'été. Si. Donc elle est déjà sortie en fait. Si, quasiment sûr parce que c'est la BlizzCon où j'étais pas. Non mais c'est 2010. Non parce que elle est sortie l'été. Donc BlizzCon 2018 pour moi c'est la cinématique de la 8.1. Je pense que c'est l'annonce de la 8.1 BlizzCon. Donc c'est un patch pour moi. C'est pas la cinématique où il y a Anduin versus Sylvanas, non? Bah ça Au-dessus de Lordaeron. C'était 2017 ça. C'était 2017 ça pour moi. 2018 c'est... Ah punaise, le temps est passé. C'est vrai que j'ai du mal aussi. Des yeux et c'était déjà 2018. Ok, donc, autant pour moi. On me le confirme, hein, c'est bien BFA annoncé 2017 et sorti 2018. Donc pour ce qui est de Blizzard en 2018, ils n'ont pas forcément des énormes choses à annoncer. On a quand même, toi en plus tu es très concerné par cette annonce. C'est l'annonce, tu l'as dit puisque c'était aussi un de tes jeux phares, c'était War 3 Reforged. War 3 Reforged qui est du coup un remaster, donc c'est pas forcément un des projets les plus ambitieux de Blizzard. Remaster de War 3 Reforged. On avait eu le remaster de StarCraft. Beaucoup de gens oublient d'ailleurs le remaster de StarCraft 1 hein, qui était le premier. Donc War 3 Reforged n'est pas le premier remaster, c'était le deuxième. Ensuite, il y avait pour StarCraft pas vraiment de news. Pour Heroes, il y avait la sortie d'Orphea. Pour ce qui est de Hearthstone, je suis pas vraiment... le premier héros du Nexus. Du Nexus, voilà, qui est le premier héros non franchisé, donc propre à l'univers Heroes of the Storm. Et donc du coup pareil, tu vois, en interne, tu te dis bon on commence à sortir des héros qui sont pas d'autres franchises, donc voilà, c'est plutôt bon signe quoi. Alors elle était prévue depuis un bout de temps, hein, faut pas se mentir non plus, mais le fait tu vois qu'elle n'était pas annulée ou c'est pareil, ça veut dire que les devs ils étaient pas forcément au courant, c'est même très certainement pas au courant de ce qui arrivait quoi. Alors du coup il y avait aussi Hearthstone, j'ai oublié, je suis désolé Odemian, toute la commu Hearthstone je suis pas trop. Une extension. Oui, probablement une extension. C'était pas le truc les dragons non? C'était pas non, je crois que c'était les jeux de Rastakan 2018, mais je suis pas sûr, désolé. Désolé. Mais à côté de ça, on avait alors il me semble, parce que je vois dans le chat, ça parle de WoW Classic, il me semble que WoW Classic avait déjà été tease en 2017. C'est juste qu'en 2018, on avait plus d'infos sur WoW Classic. Peut-être que je me trompe. On me confirme que c'est bien Rastakan, donc ça va, je suis pas trop à l'ouest. Et du coup, les deux grosses annonces de Blizzard cette année-là, c'était War 3 Reforged, un remaster. Donc potentiellement plus d'infos pour WoW Classic, qui est même pas un remaster, ça n'existe pas, ça n'a pas de nom, c'est on vous vend le jeu comme à l'époque, 15 ans derrière. Je sais même pas comment l'appeler en fait. Et derrière, du coup, le gros...
ce qui semble être le gros projet, parce que c'est véritablement un nouveau jeu vidéo. Faut penser comme Blizzard, c'est-à-dire que les autres sont des remasters. Un remaster alloue moins de ressources. On alloue moins de ressources à ce genre de projet. Du coup, le reste, c'est un patch. C'est même pas une extension pour World of Warcraft. Du coup, le projet que Blizzard entend soutenir à tort ou à raison, c'est le nouveau jeu. Et c'est Diablo Immortal, Fabien. Diablo Immortal, alors là, bon, vidéo qui peut être séparée à part entière. Donc Diablo Immortal. Il y a plein de rumeurs, d'articles qui ont été écrits dessus sur est-ce qu'il y avait une volonté de mettre du Diablo 4, mais que finalement c'était pas prêt, que c'était trop tôt, donc on a finalement mis du Diablo Immortal qui à la base était censé être annoncé China Joy. Donc suite à cet article, cette rumeur, les gens disaient ah bah voilà c'était pour le marché chinois, donc ça n'a rien à faire dans l'Ouest, tout ça. J'ai pas la réponse à cette question parce que c'est des décisions qui sont prises tellement au-dessus de moi que il y a 40 km de nuages entre moi et cette décision, donc je n'y verrai jamais. Et on parle de Blizzard. Mais du coup, non, c'est. Oui, pardon. Moi, je disais juste pour rappel, parce que 40 nuages, pour beaucoup, ça veut dire Activision, alors qu'on parle encore une fois de Blizzard. Hein, Ah non, c'est bizarre. Je préfère. Il y a énormément de décisions, il y a énormément de problèmes qui sont imputables à 100% à Blizzard. On va parler de. Juste, on va pas faire des tours, mais Projet Titan, c'est pas la faute Activision. C'est voilà, 10 ans de développement foutu en l'air. Pour ensuite, bon, bah, ça a été recyclé, ça se transforme en Overwatch, mais Activision n'a rien à voir là-dedans. C'est donc 10 ans de développeurs payés à produire un jeu et qu'ensuite tout ça soit foutu à la poubelle. C'est le mode multi qui a été gardé. Le mode donc, multi. c'est tout seul comme des grands. C'est un peu le même où t'as le mec à vélo qui se met le bâton dans la roue avant et qui tient le genou après. Bah là c'est pareil. Donc il n'y avait pas d'influence de ce côté-là. Diablo Immortal, ce qu'il faut comprendre, déjà c'est que il faut que les joueurs européens, enfin on va dire les joueurs du Ouest, tout ce qui est le bloc Ouest, donc européen, américain et Amérique du Nord. Et tu précises bien Amérique du Nord. Qui sortent un peu de leur vision cloisonnée entre quatre murs moi je suis quelqu'un, parce que quand on regarde, je suis quelqu'un de favorisé. J'ai assez de sous pour m'acheter un PC, j'ai une bonne connexion internet ADSL qui est à disposition dans mon pays, où j'ai des consoles qui sont super dernière génération. Donc pour moi le gaming c'est ça. Tout ce qui n'est pas ça c'est de la merde. Voilà, vous avez une énorme chance, vous êtes né dans un pays développé. Voilà, vous avez accès à une infrastructure, à potentiellement des choses de très haut standard, que ce soit un PC qui permette de faire tourner un truc en 1080p, en HD machin. Vous avez accès à la fibre. Si vous étiez né en Afrique, la meilleure technologie que vous avez, c'est la 4G avec un smartphone première génération. Smartphone première génération qui est d'ailleurs un des iPhones que vous avez revendu ou reconditionné, qui a été ensuite envoyé en Afrique, qui fait une deuxième vie là-bas, comme les voitures à l'époque, ou les voitures maintenant quand on les revend d'occasion on dit 70 000 bornes, elle est foutue. Cette voiture elle part en Afrique et puis elle fait 100 000 km de plus. Voilà, c'est parce que y a un gros écart entre ce que nous on considère le minimum qualité entre un pays très développé et un pays émergent. Donc on prend des pays comme ça, des pays, on va pas parler que d'Afrique, mais on prend les pays d'Amérique du Sud, on prend les pays les gros marchés l'Inde, en montée, les Émirats arabes, ils n'ont pas accès à cette infrastructure-là. Ils n'ont pas les moyens d'acheter un PC super compétitif, ils n'ont pas accès à cette fibre-là. Donc pour eux, le meilleur moyen d'avoir accès à l'entertainment, que ce soit de la vidéo, regarder des vidéos ou jouer à des jeux, ça sera via le téléphone. Et ça représente plusieurs milliards de personnes. La Chine, eux, ils sont dans un pays développé, mais ils sont un peu, entre guillemets, on va dire, en avance. Ils ont accepté le gaming sur mobile comme une forme de gaming. Et puis le niveau de vie, mais qui la est Chine, une forme de gaming. Mais ça représente plus de 3 milliards de personnes, de clients potentiels. Donc, encore une fois, quelqu'un qui est chez Activision Blizzard, qui est tout en haut, qui décide un peu de la vision d'entreprise, il se dit, mais
il y a des milliards de joueurs qu'on touche pas parce que nous on fait des produits qui sont bons que pour une certaine tranche de la population qui a accès à des bons PC ou à des consoles ou parce que des Switch en Afrique vous en avez pas des masses. Donc même Overwatch ou Diablo 3 sur Switch, il n'est pas accessible à tout le monde partout dans le monde. Donc ce petit délire là de- d'hommes ou de femmes western favorisés, tout ce qui n'est pas sur PC ou sur console triple A, c'est de la merde dans le gaming, je crache dessus. Bah faut que ça s'arrête en fait, parce que c'est pas la réalité du monde. Et donc en fait, Diablo Immortal, c'est un jeu à part entière qui est qui est un triple A du mobile. Il y a voilà, on va reparler de l'annonce, mais il n'y a pas une seule personne qui a pu jouer au jeu aux différentes BlizzCon ou même en alpha ou en bêta, il n'y a pas une seule personne qui a eu à redire quelque chose de négatif sur le jeu. Alors oui, il y a des petits feedbacks du genre il y a tel bug ou ça serait bien de rajouter ça, machin, mais il n'y a personne qui a dit oh, les contrôles c'est nul ou oh, l'histoire c'est nul ou oh, on n'a pas les sensations. Il n'y a pas une seule personne. Ça, je le confirme, vous pouvez demander à tous les influenceurs qui étaient là à la BlizzCon 2018. Moi, j'y étais pas, mais en tout cas, à la BlizzCon 2019, j'ai pu parler avec AlphaCast, avec d'autres. Ils vous diront tous que le jeu, il est incroyable, hein, pour le coup, en termes de jeu. Et juste aussi, petit rappel, parce que tu avais parlé de l'Afrique, qui n'est pas vraiment, pour le coup, à part quelques pays, un marché émergent, mais beaucoup sous-estiment, tout le monde pense au marché chinois, qui, je le rappelle, le niveau de vie de la Chine, même s'il monte, il y a des énormes inégalités. Arrêtez, ouais. Et potentiellement les milliards enfin les millions, à minima les millions de joueurs sont pas forcément extrêmement aisés. D'où aussi le fait que les jeux mobiles cartonnent là-bas. Et en plus de ça, faut pas oublier, parce que la plupart du temps, on réduit notre vision à la Chine, le mal, etc. Mais il y a l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud, ça, je peux en parler un petit peu, parce que Heroes of the Storm, en Amérique du Sud, ça cartonnait. Ça cartonnait en viewership aussi. C'était hallucinant. Le viewership sud-américain. Mais vraiment, quand je dis hallucinant, c'est du 20 000 viewers. À 2h du matin, genre, t'es en mode waouh. Et d'ailleurs, pour moi, un jeu un peu frère-sœur d'Heroes, dans le genre jeu qui a bidé à la sortie et qui s'est bien rattrapé après, c'est Rainbow Six. Rainbow Six en Amérique du Sud, notamment le Brésil, c'est hallucinant. Et à côté de ça, donc, il y a la Turquie également. Les joueurs de League of Legends connaissent la Turquie pour les bons et les mauvaises choses. Mais la Turquie, gros pays émergent. Et tu l'as dit, l'Inde, on a tendance à l'oublier aussi. Mais l'Inde, ça représente... C'est la meilleure de personnes. Hein. Ça représente... Vous mettez Brésil, reste de l'Amérique du Sud, Turquie, Chine, Inde. Ce marché-là... il est énorme, énormissime. Et un autre point aussi, parce que souvent il y a une idée reçue concernant Diablo Immortal, et j'ai beaucoup vu ce genre de retour sur Diablo, c'est de toute façon Diablo c'est du jeu PC. Donc ça n'a rien à foutre sur mobile, blablabla. Blablabla. Beaucoup de gens oublient, et d'ailleurs souvent ces joueurs-là ont commencé avec Diablo 2, la plupart oublient que Diablo 1 était sur console. Donc voilà, c'est un rappel, hein, le fameux le jeu PC, le premier de la licence était sur console. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. En fait, le seul jeu qui n'est pas console sur Diablo, c'est Diablo 2, c'est tout. Donc il y a plus de jeux... Et après, c'est... Ce qu'on peut peut-être enfin, ce que les gens vont dire reprocher, c'est que on s'attendait à du Diablo 4 ou on était un public PC, donc il faut qu'on nous annonce des jeux PC. Mais enfin, qui a dit ça? Qui a dit que la BlizzCon était réservée aux joueurs PC? Ça c'est de l'élitisme. C'est pas vrai, c'est l'événement Blizzard. Donc Blizzard présente tous ses produits. Ça pourrait être, il pourrait aussi annoncer un film ou une série Netflix, je sais pas, sur l'univers Starcraft, j'en sais rien. Enfin, c'est pas cantonné à des jeux PC. Oui, sur place, il y a plein de PC pour que les joueurs puissent tester les dernières nouveautés et tout. Oui, la majorité des jeux sont sur PC. Il n'y a que Hearthstone jusqu'à présent qui était un heureux accident, qui à la base était prévu sur PC mais qui était portable sur mobile. Mais enfin, qui a dit noir sur blanc qu'on devait annoncer que des jeux console ou PC à BlizzCon? Oui, effectivement, la majorité des gens sur place ils sont joueurs PC, mais moi je suis joueur PC principalement, mais je joue sur mobile aussi. C'est pas pour autant que j'ai craché. Quand League ils ont annoncé Wild Rift, j'ai pas dit oh là là, mais c'est une honte. Ah, il y a déjà League sur PC, mais c'est une honte. Moi, je m'attendais à un League of Legends 2. Ah, ils me sortent un Wild Rift. Ah, non, non, non.
c'est jeux mobiles sous race. Enfin, c'est pas parce que historiquement on a annoncé des jeux PC ou mobiles à la BlizzCon qu'on va tout le temps faire ça. L'industrie évolue. C'est alors ça a été un mal. Enfin voilà, ça a été terrible. Et puis les pauvres devs, là, notamment Ryan Wyatt, je pense que Wyatt Cheng, ouais. lui, enfin s'il manquait plus qu'une corde, un tabouret quoi. Ça a été. Ah. Puis là encore une fois, c'est du live, hein. Il n'y a pas de on coupe puis on change le script ou machin. Là, c'est du live et tu te fais cuire devant 100 000 personnes. Tu te fais insulter de tous les noms sur les réseaux sociaux derrière. Enfin, même sur place, tous les gens qui te recroisent derrière, qui t'insultent. Enfin, il a dû vivre l'enfer, le mec. Ça, je l'ai pour avoir sur la BlizzCon Line, tu vois visuellement. Tu sais, c'est un peu François Hollande début du mandat, François Hollande fin du mandat. Tu sais, le visage n'est plus tout à fait le même. Wyatt Cheng, qui est toujours à la tête d'ailleurs de Diablo Immortal, et d'ailleurs qui a aussi dans les idées reçues été taxé de. C'est pas du Blizzard, évidemment. Fait partie des très vieux de chez Blizzard pour le coup. C'est un truc entre 15 et 20 ans qu'il est dans la boîte. Et même lui en a parlé, mais la plupart des gens s'en foutent et n'ont pas regardé ce genre de choses. Bah, bien sûr, parce que c'est plus facile de faire un raccourci. Et après, c'est ok. Alors, on aurait pu peut-être du coup l'annoncer la China Joy ou tu vois un autre événement. Mais enfin, si c'est pas la China Joy, on l'annonce quand? Et surtout, c'est encore une fois, on paye la BlizzCon, Blizzard paye la BlizzCon, c'est un investissement fou. Il y a des dizaines de milliers de joueurs sur place, il y en a des centaines de milliers en live. Quel meilleur moment pour annoncer un nouveau produit? Alors, rétrospectivement, peut-être que c'était pas le bon timing et les attentes des joueurs étaient autres. Mais quelqu'un qui est pragmatique, qui regarde le truc, il se dit bah, on paye des millions, il y a des millions il y a toute la presse spécialisée qui est là, toute la presse du gaming qui est présente sur place. Est-ce que c'est pas le juste. Il n'y a pas de concurrence parce que c'est pas comme le 3. C'est aussi des raisons pour lesquelles il y a la BlizzCon aussi. C'est que quand tu es tout seul à annoncer des trucs, c'est toi qui as tout ce qu'on appelle le share of voice. Tous les articles qui sont à propos de la BlizzCon au moment de la BlizzCon. Alors maintenant Riot ils ont été malins, ils sont calés avec leurs finals des Worlds au même moment. Mais jusqu'à présent, normalement, c'était Blizzard était tout seul sur ce créneau-là, à cette période-là. Donc tous les articles, tout ce qui était fait, toute la communauté, tous les posts, toutes les discussions Twitter étaient faites autour de la BlizzCon et des annonces de la BlizzCon. Donc quand on regarde ça, il n'y a pas de meilleur moment. Alors c'était une faute, mais normalement il n'y a pas de meilleur moment pour annoncer un jeu. Il y a tous les ingrédients qui font pour que ça soit une réussite et que les gens aient l'engouement. Après voilà, c'était mauvais timing par rapport au mobile, mais pareil, on refait cette émission dans 5 ans, on voit l'évolution du gaming mobile dans 5 ans, quand tu vois Call of Duty mobile, PUBG mobile, Wild Rift et tous les autres, tous les jeux qui commencent à être vraiment double ou triple A sur mobile. On en reparle dans 5 ans et en fait les gens diront bah ouais maintenant le mobile c'est rentré dans les mœurs. Mais là c'était effectivement mauvais timing. Time to market, on en a parlé tout à l'heure pour Heroes. Time to market, d'annoncer le truc. Ah bon. Autre point important, et tu disais c'était des bruits de couloir et autres, les sources semblent quand même vachement. Bah, d'ailleurs ça a été. En fait je dis ça mais ça a été confirmé à la BlizzCon Line en fait. Ça a été confirmé à la BlizzCon Line qu'il aurait dû avoir un teaser Diablo 4 en 2018 à la BlizzCon. Donc l'annonce Diablo Immortal devait se conclure sur un teasing de Diablo 4 qui n'a été apparemment changé au dernier moment. Peut-être très grosse erreur, enfin c'est même sûr. Après, est-ce que le teasing Diablo 4 aurait changé grand chose? C'est pas sûr, il y aurait quand même eu une vague de haine. De refaire la guerre, de dire ouais, Waterloo, s'il avait bougé ses câbles, machin, c'est super facile après coup, mais est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose? Je pense que oui, mais pas autant. Enfin, il y aurait quand même eu une grogne, hein, je pense. Mais dans tous les cas, Diablo 4 pas teasé, ce qui fait que on a. En plus, c'est vraiment le prime time, quoi. La cérémonie d'ouverture se termine sur l'annonce de Diablo Immortal et on sait que le rétropédalage il a été violent parce que ça a été au dernier moment et c'est pas pour rien aussi, les CM avaient vendu le truc en disant c'est l'année de Diablo, il y aura du très gros pour Diablo, etc. Aujourd'hui on le sait, hein, il y a une série Diablo qui a été réofficialisée je crois l'été dernier, qui a été reconfirmée par les mecs de chez Netflix. Tu as Diablo Resurrected qui apparemment est un carton plein. Les chiffres sont sortis. Enfin, pas les chiffres eux sont cachés, mais en gros les résultats d'Activision Blizzard montrent que Diablo 2 Resurrected est clairement mis dans l'explication de la rehausse de joueurs.
Et derrière, on sait qu'il y a Diablo 4 en projet, qui est le gros, parce que la plupart parlent d'Overwatch 2, mais en vrai le gros projet de Blizzard c'est Diablo 4. Donc ça fait quand même beaucoup de projets autour de la licence Diablo. Donc ils avaient pas menti, le problème c'est la manière d'annoncer qui était clairement discutable. Après, ça a pas pris. Mais voilà, moi je reste. Je fais partie des gens qui considèrent que c'est pas idiot de penser qu'on pouvait annoncer un jeu mobile sur le plus gros événement de l'année où on a toute l'attention des médias, toute l'attention de l'industrie. Après, voilà, effectivement, est-ce que c'est prime time? Est-ce qu'il aurait fallu avoir du Diablo 4 entrecoupé? C'est compliqué. Après, t'as le syndrome aussi bizarre. Faut pas oublier. Bon, là, c'est plus le cas, mais jusqu'à il y a pas trop longtemps, tout ce que faisait Blizzard, voilà, les joueurs se l'arrachaient. On faisait caca des arcs-en-ciel. Et les joueurs étaient avec des cœurs dans les yeux. Donc, tu développes bien malgré toi cette image, aura de ouais. tout ce que je fais c'est un carton, c'est super et machin. Et tu vois, même StarCraft Remastered, il était, enfin voilà, acclamé, super cool, ça rafraîchit le jeu, un jeu qui est le premier jeu e-sport vraiment à fond, voilà, t'as des compétitions d'e-sport sur StarCraft Remastered, tout ça, bon ça, il se passe un truc, toute la commu est contente, voilà, tu te dis bon bah ouais, il y a toujours les mécontents à chaque fois qu'on sort un jeu ou une extension, blablabla. Ce qui est une partie infime de la communauté, hein. Je rappelle, c'est toujours la minorité vocale, mais la majorité des joueurs qui sont contents ne se plaignent pas ou ne lisent pas sur le réseau. Et donc du coup, tu te sens intouchable et tu dis bon bah écoute, pas de Diablo 4, mais bon, on a du Diablo Immortal, c'est un nouveau jeu, ils vont être limite aussi contents quoi, parce que c'est entre Diablo 2 et Diablo 3, ça fait le pont. En plus, ils pourront jouer partout. On voit que le mobile, ça commence à cartonner un peu à droite à gauche. Ouais, je veux dire, c'est pas idiot de penser ça. Après, effectivement, l'audience n'était pas prête. Et après, le moment où, de toute façon, le mec qui jette la première pierre, après, c'est terminé. C'est l'effet, c'est même plus l'effet boule de neige, là, c'est l'avalanche. Le mec, c'est terminé. Dès qu'il y a un moment, le premier qui a fait Cake Wait dans le chat de Twitch, il a lancé la machine et c'était terminé. Ça pouvait plus retourner positif. Et après, l'autre qui dit c'est une blague, c'est un poisson d'avril en avance, enfin, voilà, c'est terminé. Fin du game, là le mec c'est fini. Tu peux plus rattraper. Et tu vois même dans tous les articles, tous les articles, les gens qui ont testé le jeu, parce qu'ils ont fait du damage control sur place. Toi, ils ont pris les presses, limite par la main. J'imagine, hein, mais te les emmener devant le jeu et dire je vais te faire jouer au jeu, tu vas voir quand même que c'est un truc de fou. Donc, et tu vois qu'il y a quelques lignes dans les articles où les mecs disent le jeu a l'air super bon, mais c'est pas ce que les joueurs attendaient. Et en fait, t'as 90% de l'article qui est sur la mauvaise réception du jeu. Sauf que les quelques lignes qui sont cool, quand tu lis l'article en diagonale, tu les lis pas. Et tu te dis pas, quand même, j'ai donné le bénéfice du doute au jeu. Voilà, c'est. Et puis après, il y a. Ouais, après, il y a toutes les dérives que tu peux avoir. Alors, c'est vrai, dans l'industrie du jeu mobile, ce qu'on appelle les MTX, les microtransactions, où là, ça va être, tu dis, ils vont nous ponctionner tout notre argent, tout ça. Voilà, après, aux dernières nouvelles, ça va pas être un pay to win. C'est un triple A, pas pay to win, où tu auras des trucs, tu auras quelques éléments, effectivement, où tu vas pouvoir acheter, je sais plus, des clés ou autres pour faire des instances, je crois, enfin, je sais pas, tous les détails du truc, mais. Ça a été, dès le début, ça a toujours été la volonté de pas faire un truc pay to win et puis de saigner les joueurs, quoi. C'est pas du tout l'objectif, quoi. Donc voilà, c'est vraiment malheureux. Est-ce qu'il aurait fallu faire différemment? Au vu du résultat, oui. Mais comment? C'est facile aussi de dire que s'il n'y avait pas eu Diablo Immortal, ok, il n'y aurait pas eu de nouvelles sur Diablo. Parce que du coup, s'il n'y avait pas eu Diablo Immortal, si la décision est de dire, si a été prise vraiment, si ces rumeurs-là sont vraies, au dernier moment de ne pas parler de Diablo 4, comme tu l'as dit, la machine était déjà lancée. Les SEM avaient dit, c'est l'année Diablo et tout. Et quand la décision de dire, tout en haut, de dire, bon, finalement, si on annonce, on n'est pas du tout prêt, peut-être le teaser était pas prêt, tu vois, pas de qualité, pas fini, ou
ou se dire bah en fait on annonce trop vite et au vu des dernières nouvelles qu'on a eues, Diablo 4 est pas Mais sorti encore en du temps. 2022, voilà 2023. Ils se sont dit si on annonce trop tôt, ça fait trop de temps d'attente, l'attente des joueurs, on va se faire lyncher. Et C'est puis ce qui je est en train de se rappelle passer. aussi que Activision Blizzard est une entreprise cotée en bourse et qu'en fait à chaque fois que tu fais un effet d'annonce, Il faut rassurer les il y a un actionnaires. impact sur le cours de l'action et en fait faire croire, pas faire croire intentionnellement ou de manière intentionnelle qu'un jeu va sortir assez rapidement alors que c'est pas le cas. Euh, euh, au mieux ton action perd. Au pire, tu te prends une petite enquête de la SEC qui est le gendarme financier pour dire dis donc t'as pas essayé d'influer le cours de la bourse en annonçant des trucs alors que tu savais pertinemment que t'allais pas les sortir. Donc, je dis pas que c'est ce qui serait arrivé, mais il y a des considérations aussi autres qu'il faut pas oublier. C'est pas donc s'ils n'avaient pas annoncé Diablo 4, voilà, s'ils se disent bon, on cut le teaser, mais la machine est déjà lancée, la presse sait que ça va être du Diablo, vous, les CM vous ont dit ça va être du Diablo. Si t'enlèves Diablo Immortal, il n'y a rien sur Diablo. C'est quoi la réaction du public à votre avis? Tout le monde va là, non mais on pardonne. Il nous avait dit que ça allait être la folie, puis il n'y a rien. Non, non, on va se tenir dans le chat. Non, non, je vais rien dire sur Twitter, promis. Non, non, je comprends, normal. Non, ça aurait été le carnage aussi. Donc en fait, c'est une situation, c'est une lose-lose. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir un truc positif. Donc, c'est comme ils disent, hein, tu choisis le moindre mal. Donc Après, le moindre mal, c'était de dire bon bah Diablo Immortal c'était prévu quand même, et ben on l'annonce quand même. je pense quand même que le moindre mal aurait été le teasing Diablo 4, mais bon, ça c'est clair que faut bien. Mais si ça a été décidé pour Oui. des raisons voilà, qui sont inconnues, parce que apparemment de ce que tu me dis c'est confirmé, mais on sait toujours pas pourquoi ça a été remove. Et c'est Tant qu'on sait pas probablement. pourquoi, tu vois, c'est certainement qu'il y avait une raison valable. Et c'est Je veux dire, probablement à c'est cause pas un du mec, statut de Diablo 4. qui s'est dit ah non. Diablo 4 cette année, vous faites 2 annonces, c'est mort. Ah non, vous en laissez un peu aux autres, on coupe. Non, un teaser de 20 secondes, ça embêterait personne. Donc il y a forcément une raison valable derrière. Je rappelle que c'est un business, hein. Oui, c'est un événement communautaire, tout ça et tout, mais derrière, c'est des décisions business qui sont prises. Si ça a été décidé de ne pas mettre ce teaser Diablo 4, c'est qu'il y avait une bonne raison. Mais c'est quasiment certain que c'est le fait que Diablo 4 n'était pas du tout prévu, enfin n'était pas encore finalisé pour pouvoir valider dans les temps une sortie. Et ça se voit d'ailleurs, parce que bon, il y a eu le Covid, faut pas oublier non plus le coronavirus et la pandémie, qui retarde tous les projets de tous les éditeurs de jeux vidéo, faut pas l'oublier. On a tendance à avoir le focus sur Blizzard, mais tous les éditeurs de jeux vidéo sont dans la mouise. Je pense à Total War Warhammer 3 par exemple, personnellement que j'attends beaucoup et qui est repoussé, et quasiment tous les jeux sont repoussés. Mais en tout cas, à côté, donc Diablo 4 en fait aussi les frais. Et autre point, pour revenir un petit peu au sujet, c'est tout simplement que la fin des HGC notamment, faut pas oublier, et ça pour le coup on peut faire du tracking, j'ai envie de dire, c'est presque un peu... Mais les devs, certains de l'équipe de dev qui ont quitté l'équipe d'Heroes of the Storm, on sait où ils ont atterri. Certains d'ailleurs ont été embauchés par d'autres studios, notamment, par exemple tu parlais de Lana Bashinsky tout à l'heure, qui est chez Riot. De l'autre côté, on a par exemple, je pense, j'ai oublié son nom. Asgaz. Merci, c'est exactement lui auquel je pensais. Qui est sur World of Warcraft. Exactement, parce que WoW, la commu WoW a beaucoup gueulé aussi, et du coup, WoW par contre, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu une des vaches à lait de Blizzard, donc ils ont réinvesti de l'équipe de développement parce que justement ça semblait bizarre que World of Warcraft rapporte autant avec si peu de devs. Du coup, ils ont rajouté des devs de l'équipe d'Heroes sur Overwatch, sur World of Warcraft. Et à côté de ça, donc par exemple Asgaz qui travaille sur World of Warcraft, il n'est pas le seul. Et on a également une partie des devs qui est partie sur Diablo 4 au final pour renforcer l'équipe, pour pouvoir sortir le jeu le plus vite possible. Oui. C'est assez ironique bien sûr, mais en tout cas c'est l'idée, c'est que vraiment Diablo 4 est le gros projet Blizzard des prochaines années. Donc il y a plutôt intérêt à ce qu'il fonctionne, clairement. Donc au final... BlizzCon 2018, l'annonce est quand même extrêmement importante, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup parlé de Diablo Immortal. La réception extrêmement mauvaise, je crois que c'est la première fois qu'un trailer de Blizzard reçoit aussi autant de pouces rouges depuis Mist of Pandaria, qui était peut-être le premier trailer Blizzard avec aussi peu de bonne réception. On avait le plus grand nombre de dislikes, surtout YouTube, jusqu'à ce que YouTube sorte leur rewind. Donc en déconnant, quand j'avais les mecs de YouTube au téléphone, je leur disais merci. Merci de prendre la première place, ça fait plaisir. Mais donc du coup, eux aussi étaient en PLS assez avancé.
Il y avait des civières et ça mute partout hein, dans les locaux de YouTube après le YouTube Rewind, mais quand on voyait les flèches descendre, puis après voilà, c'est ce que je dis, c'est l'effet d'avalanche. Du moment que t'as quelques malins qui mettent des pouces rouges, puis après il y a les théories du complot ouais, ils ont re-upload la vidéo parce qu'il y avait trop de pouces rouges, alors que les mecs linkaient pas la même vidéo. Il y avait une vidéo qui était sur le channel américain et l'autre qui était sur le channel d'Australie. Donc c'est la même langue, mais c'est pas le même channel, tu vois, parce que t'as des trucs spécifiques à chaque pays. Donc les mecs linkaient pas les mêmes vidéos, ils disaient ouais, voilà, ils essaient de nous entuber, ils ont re-upload la vidéo, regardez, elle a moins de vues et moins de likes, ils ont fait une demande à YouTube, machin, mais n'importe quoi. N'importe quoi, les gars. Déjà linker la même vidéo, puis après on en reparle. Donc tout s'est enchaîné, tu vois, il y avait voilà, tous les complotistes d'Activision méchants, machin, qui s'y sont mis, et puis oui, c'est sûr que c'est Bobby qui a demandé que Diablo 4 soit pas bien. Enfin, on n'en sait rien. On n'en sait rien, ça, c'est Bobby qui a dû demander qu'on mette du Diablo Immortal. Il veut ponctionner les joueurs. N'importe quoi. Donc non, non, voilà, c'est malheureux. Ça a été vraiment la cassure. Hein. Ça. Ça enchaîne un petit peu, tu vois. T'as ça, t'as le départ de Mike, ça et la fin de SGC et la restructuration de l'équipe Heroes qui sont dans un petit mouchoir de poche, trois annonces pas bonnes et qui en fait, d'un point de vue relation presse, suffisent à écorner complètement l'image et à changer la perception qu'a le public de ta marque. Comme quoi il en faut pas grand chose, hein. Il suffit souvent, tu peux faire 1000 bonnes actions et une mauvaise action, les gens, tu seras vilipendé sur ta mauvaise action et personne ne te dira merci pour tes bonnes actions. Et du coup c'est un peu ce qui s'est passé là, c'est que dans un petit espace de temps il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises, qui ont été mal perçues par la communauté, et à partir de ce moment-là, l'addition était salée quoi. C'est pris en très plat dessert quoi. Et, Ça a été la totale. et les actionnaires l'ont aussi senti, puisque BlizzCon 2018, on a une baisse de l'action Activision Blizzard King à hauteur de quasiment 50% de sa valeur. Donc en gros, je crois de mémoire, je suis loin, je sais pas si je suis près ou loin, mais en gros on est sur du 50 € à peu près, ou 60 € de valeur de l'action. Et les semaines d'après ou les jours d'après, tu as une chute libre avec du coup l'action qui passe de 60 ou 70 € à 30 ou 35 €, donc la moitié de sa valeur, ce qui était l'un des records de baisse pour Blizzard, et même enfin c'est rare ce genre de baisse. Donc est-ce que après le marché a surréagi aussi par rapport à toute la presse, la mauvaise presse qu'il y avait quoi. Donc et puis le fait que tu aies toi des mauvaises décisions coup sur coup aussi, ça joue aussi. Mais l'action a repris depuis quoi. C'est des fluctuations qui s'y attendent quand il y a un événement comme ça qui écorne que le public, la perception du public change sur une marque ou sur une entreprise. Mais ça remonte depuis parce que les actionnaires restent des gens qui sont intéressés par le profit et combien va leur apporter chaque action à la fin de l'année. Et tu as aussi une baisse tout simplement, peut-être parce qu'aussi les actionnaires ils s'attendaient à une annonce de Diablo 4 et peut-être une sortie de Diablo 4 ou j'en sais rien, et qu'ils ont rien eu et qu'ils se sont dit bah écoute, pour l'instant l'action elle va pas se valoriser dans les prochaines années parce que les profits vont pas augmenter de manière exponentielle parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc c'est peut-être ce qu'ils se sont dit aussi. C'est pas, ça peut être, c'est souvent complexe ce genre de choses là et c'est pas monofactoriel. Donc c'est peut-être plurifactoriel et voilà, ou l'action a baissé aussi parce que bah écoute, t'as le earning call, donc qui est l'appel aux actionnaires qui est trimestriel, et on regarde et il était peut-être dans ces eaux-là aussi à l'époque, parce que là il s'est passé il y a 2-3 jours là l'appel aux actionnaires, donc c'est juste avant la BlizzCon. Donc après si les résultats étaient pas à la hauteur des attentes, le temps que le marché s'ajuste, ouais, et les gens ont revendu. Et ça se trouve c'est juste parce que même si on avait annoncé Diablo 4 et que tout s'était bien passé à la BlizzCon, ça se trouve l'action aurait baissé aussi parce que probablement pas à les profits 50%. n'étaient pas aussi hauts que ce qui était prévu. On peut Après pas savoir. ça c'est sûr, on peut pas savoir. Voilà, c'est multifactoriel, faut pas juste. Il y a le earning call qui est au même moment que la BlizzCon. Coïncidence, je ne crois pas, mais en tout cas, voilà,
faut se poser Ah oui. pas les bonnes questions, mais les questions, faut pas Ah. oublier certains éléments de réponse. Ah, clairement, c'est clairement la vitrine pour aussi les actionnaires, la BlizzCon. Hein. C'est clairement, une énorme vitrine. Et du coup, bah, c'est vrai que grosse alerte, on va dire, pour Blizzard à ce moment-là. Et on en parlait, c'était dans le vert pour l'e-sport d'Heroes. Tout semblait ok pour l'année d'après. Effondrement après la BlizzCon 2018. Du coup, on arrive à quelque chose que Blizzard n'avait jamais fait, à savoir fermer une section e-sport de A à Z. Quelque chose qui ne s'était même quasiment jamais vu sur l'e-sport tout court en fait. Surtout de la part de Blizzard. Je veux dire, Blizzard, l'une de ses grandes réputations, c'est que vous voulez jouer à Diablo 1, vous pouvez toujours. Les serveurs, etc. sont toujours là. Vous pouvez jouer à tous les jeux. Alors, Heroes aussi, hein, bien sûr, les serveurs sont toujours là, ça se passe très bien. Il y a eu du contenu plutôt qualitatif même qui est sorti. Pas vraiment des persos, mais plutôt des reworks et des patch notes et autres. Mais du coup, c'est un double coup dur, j'ai envie de dire, parce que déjà c'est un coup dur pour l'e-sport, mais en plus de ça, bah, ça abaisse la confiance à l'égard de Blizzard, étant donné que Blizzard, sur un coup de tête, en 1 heure, t'apprends à des centaines de joueurs professionnels que leur carrière s'est terminée par un tweet. Donc déjà la manière est catastrophique, mais en plus de ça, c'est vrai que ça affaiblit énormément la confiance, et la confiance, c'est un petit peu Ouais. ce qui est moteur des actionnaires et de tous les acteurs du marché aussi. Et je parle pas que du marché financier, du marché e-sport, e-sportif et du marché sponsoring. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et en plus, tu le disais tout à l'heure, pour revenir un petit peu et faire la transition, toi en plus, ça n'a rien à voir parce que beaucoup pourraient faire une espèce de relation, de corrélation entre bah oui, toi de toute façon t'allais partir de ton poste, donc en fait c'était déjà prévu la fin des AGC. Pas du tout, c'est juste que j'anticipe un peu, mais c'est que normalement la section e-sport devait déménager à La Haye en fait, aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Donc, début, je crois que c'est 2017. L'entreprise ouvre un nouveau bureau donc aux Pays-Bas, un bureau donc qui est à vocation internationale, c'est-à-dire que c'est un bureau qui représente toutes les régions autres que l'Amérique du Nord. Donc en fait qui en termes de puissance, de revenus, de profit, tout ça, et on va dire un peu à armes égales avec le siège. Si ce n'est au-dessus. Et donc du coup, en fait, toutes les régions, toutes les sous-régions, donc que ce soit l'Europe, que ce soit SIA, que ce soit la Corée, reportent à cette nouvelle entité internationale. Et pour le périmètre du bureau de Versailles, c'était l'Europe. Et en fait, ils voulaient que l'e-sport s'étende au-delà de l'Europe, donc IMIA, donc avec les marchés émergents aussi, parce que il y a un moment aussi, quand on voit, que tu le mentionnais, les pays émergents, on parle de l'Amérique du Sud aussi, tout ça, il y a des grosses, enfin, il y a gros potentiel côté e-sport. Donc ils se sont dit bon, on va étendre le périmètre, mais du coup ça n'avait aucun sens que les gens restent à Versailles et un périmètre étendu, alors que le périmètre étendu, il est au bureau de la Haye. Donc du coup, ils nous ont dit, bon bah, voilà, il a été décidé de transvaser certaines des activités à La Haye, d'élargir leur périmètre. Et donc nous, on a appris ça début mars 2018, donc vous voyez bien avant. On nous a dit, voilà, il a été décidé que le département déménageait à La Haye. On va vous faire une offre et vous allez accepter ou refuser. Si vous refusez, vous serez réassigné à un autre poste en interne. Donc du coup, moi déjà de base, j'étais pas, enfin, on parlait avec ma copine, elle n'était pas super chaud pour les Pays-Bas, très beau pays, le vélo, tout ce que tu veux, mais bon, du vent, de la pluie et de l'humidité, un langage que je maîtrise pas forcément, tu vois, je suis bien en France, hein, toutes mes racines sont françaises, ma copine aussi. Donc on part avec, tu vois, avant même de s'asseoir à la table, on se dit bon, des négociations, je me dis bon, ça part mauvais. Et puis ils prennent du temps à faire nos offres, et puis... Ah. Allô. Ouais, je t'entends. Parce que ça me met... Vous êtes déconnecté. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Pardon. Vous me voyez toujours? Oui, non, tout est bon. Il n'y a aucun problème. J'ai une carte qui a bugué, donc je bloquais pour ça, pardon. Donc... C'est on Bobby arrive qui à... débranche la prise.
à la table. Bah oui, pourtant je vérifie, non, tout est allumé. Non, c'est non, bon. je disais, c'est On- Bobby qui veut pas que tu parles du changement de la... Là, il me coupe, ouais. Il a appelé SFR. Vas-y, ça suffit, coupez tout. Euh, et du coup, on me fait une offre et en fait, l'offre, on prend mon, voilà, grosso modo, c'est mon salaire actuel aux Pays-Bas. Et du coup, en fait, bah, très vite, je dis, bah, en fait, ça m'intéresse pas du tout de me retrouver déraciné, de changer de pays, d'avoir ma copine qui me suit pour la même qualité de vie, voire moindre. Donc je dis très vite, ça ne m'intéresse pas. Et donc bah, après passe tout ce processus de reclassification interne, donc avec tout plein de péripéties qui sont pas vraiment super intéressantes, mais j'arrive un peu par hasard, quelqu'un me mentionne que il recherche quelqu'un, un poste dans le département digital marketing. Et voilà, par hasard, je me retrouve à faire un entretien avec le directeur de ce département-là. Ça m'allait bien parce que discussion super franche. Tous les entretiens que j'ai eu pour la classification interne, c'est le seul qui a essayé de me vendre le poste, à me dire voilà, c'est une opportunité, tu devrais la prendre, tout ça. Euh, il me bouscule un peu, voilà, il me pose des questions un peu chiantes, j'essaye d'esquiver, et il me reprend direct, il dit non, tu réponds à la question. Enfin voilà, c'est vraiment direct comme il faut. Et on se dit bon bah ok, ça a l'air plutôt bon. Et puis après bon bah il a fallu attendre je sais pas un mois et demi, 2 mois, donc jusqu'au finalement jusqu'à peu près le timing coïncidait bah, juste un peu avant la fin de SGC où je me suis retrouvé dans ce nouveau département, donc avec un poste l'intitulé c'était Partner et Influencer Relationship Manager. Donc ça comprend deux choses, les partenariats avec les plateformes. YouTube, Twitch, Twitter et tous les autres. Et Influencer Relationship Management, c'était la stratégie influenceur. Donc unifier l'approche qu'on a vis-à-vis des influenceurs, que ce soit de manière organique ou quand on paye, quand on fait des OPSP, avoir des objectifs communs, avoir ce qu'on appelle des KPI, donc les Key Point of Interest, des choses qui permettent de mesurer le succès, qu'elles soient communes à toutes les franchises. Qu'on trouve des synergies entre les différentes franchises, qu'on évite des erreurs bêtes comme booker 2 fois un influenceur le même jour mais pour 2 franchises différentes, ce genre de choses là. Parce que bien malgré nous, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Blizzard a tendance à travailler en silo, et donc en fait les gens pourraient bénéficier de synergies ou d'effets de groupe ou de choses comme ça, sauf que bah, tête dans le guidon, pas le temps de le faire. Donc il faut quelqu'un pour faire le pont un peu entre tout ça, et j'étais aussi là en soutien pour aider les équipes, donc pour les aider pour les contrats, pour toute la partie légale, pour la définition des objectifs avec les agences d'influenceurs, les influenceurs directement, enfin toutes ces choses là quoi. Donc rien à voir avec l'e-sport pour le coup, hein, à ce niveau-là. Absolument rien à voir avec l'e-sport. De toute façon l'e-sport c'était pas possible puisque c'était tout déménagé à La Haye. Donc c'était pas, si je voulais rester à Blizzard, ce qui était le cas, c'était pas possible pour moi. Donc façon de travailler complètement différente. Je passe d'e-sport qui était une fonction qui produisait des choses et qui était supportée par d'autres départements. À l'inverse, en fait, je me retrouve à être en support d'autres départements, d'autres unités de business. Euh, Travailler cross-franchise. Avant, j'étais uniquement sur Heroes. Là, j'ai l'occasion de travailler sur toutes les franchises, sur toutes les plateformes, dans tous les pays européens qui sont couverts par ça. Et puis je me retrouve en fait dans une équipe vraiment, tu vois, bon, c'est majoritairement française. Ah, allô? Ah. Ah, c'est bon, c'est revenu, c'est revenu. Je t'entends. Avec des gens vraiment super et voilà, qui ont des gens qui géraient par exemple Battle.net, enfin tout ce qui était les own channel, donc que ce soit les YouTube, les pages Facebook, et puis Battle.net dans toutes les langues européennes, qui avait l'ownership là-dessus, donc qui était principal décideur là-dessus. Sur la stratégie, des gens qui sont sur tout ce qui était les réseaux sociaux, l'engagement en termes stratégiques. Et donc j'ai énormément appris de ces gens-là qui avaient une vision beaucoup plus large de l'industrie et, euh, et aussi d'autres industries qui te permettent aussi qui étaient vachement dans le cinéma, dans la musique et autres, et qui permettaient en fait tu vois, de recoller un peu les wagons
Et via les tendances que tu as dans d'autres industries, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de similarités, même si on vend pas la même chose, il y a beaucoup à apprendre des autres industries. Et donc du coup, c'était une grande chance, et c'est là aussi que je me suis rendu compte de tout un peu les défauts de l'e-sport en communication interne, parce que on a pu échanger justement sur la perception qu'ils avaient du département, de nos produits et tout ça. Et en fait, tu vois, tu te dis, ah ouais, si j'avais su à l'époque, j'aurais fait les choses différemment, parce que quand on communiquait là-dessus, on n'était pas assez clair. Pourquoi ci, pourquoi ça. Et comme je le dis, comme voilà, de ce qu'on fait depuis le début, où j'essaye à chaque fois que je parle d'une décision, j'essaye d'expliquer la rationnelle derrière. Mais sauf que si je l'explique pas, la personne elle connaît juste la décision, et après c'est une question de perception. Si elle considère que c'est une mauvaise décision, elle va avoir un a priori négatif. Donc c'est vraiment, ça m'a vraiment ouvert les trucs enfin les yeux, et étendu mon horizon. Et voilà, donc c'était entre guillemets un mal pour un bien, parce que du coup j'ai pu apprendre d'autres choses et compléter un peu mon profil. Et donc ça c'était fin 2018, et puis de début 2019, je crois que c'était c'était le 12 ou pas, je sais même pas si c'est pas non, le 12 février, le jour de mon anniversaire. Ils annoncent le plan social à Versailles. Donc, Les anniversaires chez des Blizzard. effectifs qui vont disparaître. Donc j'étais là, c'est mon cadeau pour vous, tu vois, tous mes collègues en faisant la blague, c'est mon cadeau pour vous. Donc un tiers des effectifs, donc très difficile pour l'entreprise, pour les salariés, parce que tu vois, on faisait j'aime bien l'humour noir, donc je faisais un peu des blagues quand on était 4 dans l'ascenseur. Je disais dans quelques mois on sera plus que 3. Voilà, c'est des trucs un peu violents, mais c'est très formateur aussi personnellement, et t'apprends la résilience, parce que c'est des périodes très difficiles mentalement. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est basé sur des négociations entre les syndicats et la direction. Voilà, c'est tendu, tu passes un peu par toutes les étapes du deuil, la haine, la colère, le marchandage, tout ça, c'est des choses que tu vis. Je connais. Voilà. Et donc du coup, bon, au final, je survis. En blaguant, je disais en interne, je suis le cafard. Voilà, ils ont essayé de m'éradiquer une fois avec l'e-sport qui délocalise, j'ai survécu. Et là, un plan social, m'en fous, je survis encore. Donc c'était, voilà, j'ai pas de problème. Envoyer les bombes nucléaires, je survivrai à ça. Et puis, du coup, ça recentre un peu les activités, tu vois, la manière de faire. Comme j'avais expliqué pour Heroes, tu apprends à faire avec moins. Donc, à travailler différemment, à changer tes priorités, à te dire, bon, ça, c'était nice to have, c'était cool, mais c'est pas indispensable, donc ça va sauter. Donc, c'est des choses qui sont. Quand tu as une opulence d'argent et de moyens, comme ça l'a été le cas chez Blizzard pendant très longtemps, tu te poses jamais ces questions-là. Mais il y a plein d'autres entreprises qui subissent des restructurations, pas forcément des plans sociaux, mais juste des gens qui changent de boulot, où on se dit, on change la stratégie d'entreprise. Tu vois, par exemple, il y a plein d'entreprises maintenant qui se mettent au digital, qui n'étaient pas forcément au digital. Et du coup, les gens qui sont super forts en ce qu'on appelle le retail, donc la vente physique, ils sont dans le mal aussi, parce que c'est des métiers qu'ils maîtrisent pas forcément et qui se retrouvent à devoir faire ça. Donc c'est des processus un peu normaux dans une entreprise classique, mais que je dis mais que les gens chez Blizzard n'avaient jamais vécu. Alors, et donc là, ça a été un peu aussi le réveil pour plein de monde. je rappelle quand même, j'ai mémoire, je connais pas parfaitement la chronologie, mais de mémoire, c'était pas le premier plan social. Il y en avait eu un énorme à l'époque, à peu près de Cataclysme, sous le giron de Cataclysme, donc 2010-2012, si je dis pas de bêtises, il y avait une restructuration aussi. Et je sais pas s'il y en avait une avant, mais c'est fort probable. Mais en tout cas, la plus connue, la plus vieille connue en tout cas, c'était Blizzard North, avec le départ de Blizzard North. Donc c'était pas non plus quelque chose de nouveau. Blizzard North, c'est aux alentours de 2000, puisque c'est pendant la sortie de Lord of Destruction, donc l'extension de Diablo 2. Donc c'est quelque chose qui était déjà avant Activision Blizzard, et qui est arrivé avec Activision Blizzard et aussi après Activision Blizzard. Sachant que bon, là je vais passer pour l'avocat du diable bien sûr, mais faut rappeler quand même quelque chose, le joueur a une part de responsabilité aussi malheureusement dans ce genre de choses. Bien sûr c'est pas lui qui
qui fait le plan sociaux, enfin les plans sociaux, mais faut pas oublier que quand la grogne c'est quand est-ce qu'il sort le jeu, c'est de la merde en ce moment, vous êtes nuls, Blizzard, les devs, gna gna gna, c'est nul, etc. C'est nul, et une atmosphère et une ambiance extrêmement toxique. Bah, il y a un moment donné où justement, l'important c'est quoi? C'est de sortir des jeux. C'est ça qui nous permet de gagner de l'argent, c'est ce qui nous permet de contenter le public, c'est ce qui nous permet de satisfaire les actionnaires, donc c'est un cercle vertueux. Du coup, dans ce genre de cas, on va couper tout simplement ce qui est non essentiel. Et c'est ce qui aussi, enfin en gros, bah, c'est les décideurs qui ont considéré que c'était que Versailles était, donc les services de support on va dire, puisque tu le disais, les devs n'étaient pas à Versailles, les services de support n'étaient pas essentiels, et que du coup à la place, parce que c'est pas juste une coupure c'est pas juste on dégage et on va se refaire masse thune, c'est aussi pour pouvoir embaucher des développeurs. Ça on a oublié, Oui. on en a beaucoup oublié dans les articles, parce que ça vend moins de dire que Blizzard recrute des développeurs. On préfère essayer de récupérer le putaclic, si je peux me permettre. Donc on oublie que Blizzard à côté recrute pas mal de développeurs, même Heroes d'ailleurs, même dans l'équipe Heroes, et notamment pour les gros projets comme Diablo 4, etc. Et le plus gros apport de dev que vous avez pu voir, bah, c'est tout simplement pour Blizzard en tout cas. Il y a plein de vagues de recrutement, mais la plus connue c'est probablement tout simplement Vicarious Studios, qui a rejoint Blizzard il n'y a pas longtemps et qui avait bossé sur Diablo 2 Resurrected. Voilà, Ouais. c'est juste pour le petit rappel. Alors, et en termes de ressources, de nombre d'employés, il y a quand même une coupe, hein, mais effectivement, c'est bien de dire que c'est modéré par l'embauche et la volonté d'embauche, je crois, de plus d'une centaine de développeurs. C'était Pour ce qui pouvoir avait été sortir dit, des jeux plus vite. il faudra retrouver les articles, mais voilà. Plus de jeux et c'était, plus vite. Et c'est pas que Versailles, les fonctions support de Versailles qui ont été touchées, ça a été le cas dans tous les bureaux à travers le globe, y compris au siège, où il y a des gens dans les fonctions support qui ont été remerciés. Donc c'est pas uniquement Versailles, c'était vraiment une stratégie globale de l'entreprise de recentrer les activités sur le dev, comme tu l'as dit. Alors un point justement, puisque bon bah je pense qu'on peut avancer là-dessus. Bah, c'est vrai que Versailles, parce qu'au départ c'était qu'une. Enfin, comment ça s'est passé vous de votre côté? Parce que je sais pas si tu peux tout dire, mais tu disais au départ c'était juste un quart qui allait partir. Un tiers, ouais, sur Un tiers, pardon. 450 employés à peu près, il y avait jusqu'à 130 qui allaient partir. Et finalement c'est Euh, l'ensemble de Versailles qui est coupé. Alors ça c'est dans un second temps, mais entre-temps il y avait eu une volonté aussi parce que voilà, il y a ce rapprochement entre Activision et Blizzard sur les fonctions support de rapprocher les deux entités. Et du coup il y a eu cette volonté de créer un nouveau bureau Activision Blizzard qui donc regroupe les activités, et les gens qui seront dans ces fonctions support là-bas géreront donc et Activision et Blizzard. Et du coup, il y a certaines fonctions de Versailles qui ont été désignées pour être transvasées dans ce hub. Donc ça allait être un plan une rupture conventionnelle collective. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Bon, c'est un peu technique, mais qui ne s'est pas faite au final. Et du coup, les lois françaises étant ce qu'elles sont et très protectrices des employés, j'ai pas la réponse, mais peut-être quelqu'un a pris la mouche et a dit ça a déjà été tellement le carnage de séparer d'un tiers des effectifs. Si là on n'arrive pas à transvaser quelques départements à Londres, ça m'énerve, on coupe tout. Donc voilà, ça a été annoncé qu'ils avaient décidé de fermer complètement. Alors c'est pas uniquement Versailles, je dis les lois françaises, tout ça, parce que c'est pas forcément vrai, parce que les autres bureaux aussi, Blizzard qui était notamment implanté en Allemagne, enfin tous les bureaux locaux dans les bureaux des pays nordiques, tout ça, Espagne, tout ça, ça a été coupé aussi. Donc il y avait vraiment un désir de recentralisation des activités, même physiquement, dans le même bureau à Londres. Voilà. Alors, donc dans ce nouveau bureau Activision Blizzard. Alors justement, parce qu'on va continuer dans les controverses. Alors je pense qu'on va faire l'impasse sur Blitzchung parce que sinon ça va être beaucoup trop long. C'est pas que je veux pas, mais non, c'est super. Franchement, c'est super court, Blitzchung. Vas-y. Blitzchung, peut-être rappeler le contexte aussi. C'est si un tu peux. ruling e-sport. Voilà, c'est un contexte. Vas-y, je te laisse parler. Bah moi je voulais te le laisser parce que je suis pas extrêmement expert. Non, mais alors c'est sur un stream. Un joueur avec entre guillemets l'accord ou la complaisance des deux casters
qui, Joueur Hearthstone. voilà, sur un broadcast Hearthstone eSport, parle de Hong Kong et de Free Hong Kong et de la liberté. Donc qui délivre un message politique sur un broadcast e-sport. Sur tous les broadcasts e-sport de Blizzard, il est demandé de ne pas parler de politique, de religion. Il y a plusieurs sujets qui sont tabous, voilà, qui soit sont déplacés ou peuvent heurter des sensibilités ou autres. Et donc du coup, quelqu'un qui le fait s'expose à des pénalités. On a eu plusieurs rulings sur Heroes Esports qui étaient disponibles. Je me souviens sur le site à une époque, il y avait la liste de toutes les choses. Donc les gens qui avaient dit des fuck ou des mots interdits sur le stream AGC avaient pris des amendes, tout ça. Et si un joueur avait parlé de religion ou autre sur le stream, il aurait eu des pénalités aussi. Je peux le confirmer. Ling Chung se fait ban, ou voilà, il perd son prize pool. C'est peut-être ce qui était prévu dans le rule set, je l'ai pas lu. Mais c'est absolument, ça n'a rien à voir avec Free Hong Kong. Il aurait dit le bouddhisme c'est mieux que le catholicisme, il aurait pris le même tarif. Ça n'a rien à voir avec Free Hong Kong. Bien sûr que Blizzard est pour la liberté d'expression, bien sûr. Que quelqu'un remette ça en cause, c'est stupide au plus haut point. C'est juste, c'était le message qui n'était pas approprié. Ce n'est pas la plateforme, l'e-sport. L'e-sport, c'est la compétition, c'est ça, c'est le point central de tout broadcast. Après, effectivement, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que ça a été mal expliqué. Oui, 4000%. Mais tous les gens de l'e-sport, d'Hearthstone, puis la manière aussi. La manière, tous les gens de Hearthstone eSport, ils ont dit, quand ils ont vu le communiqué de presse, ils ont dit, si vous publiez ça, on va se faire démonter. Quelqu'un au-dessus a dit, on publie ça, certainement avec le légal qui a dû dire, oui mais si on dit ça, on va s'exposer à des ci ou ça, voilà, il y a plein de considérations dont moi je suis pas au courant. Parce que souvent le légal aux US ils sont très restrictifs, parce que vous le savez peut-être, mais la culture américaine c'est dès que tu laisses une demi-porte ouverte, tu te prends un procès dans les fesses. C'est la culture du procès, hein. On le voit ça dans les émissions ou dans les séries américaines, à chaque fois ils s'envoient des procès comme on s'envoie des fleurs. Donc ils ont dû vouloir tout verrouiller et ils ont fait une communication qui et tu comprends même pas ce qui est écrit et tu dis bah en fait ouais effectivement si tu lis mal le truc tu dis ah ouais en fait ils sont contre la liberté d'expression ou ils sont pour Hong Kong et contre ils sont pour la Chine, ils obéissent aux Chinois alors que mais pas du tout. Ce que je peux confirmer moi de mon côté à mon humble place, c'est que quand j'ai signé le contrat pour Blizzard FR donc en tant que commentateur officiel Blizzard, j'avais cette mention dans mon contrat que je ne devais pas parler de politique ou de religion, etc., etc. Et que pareil, je devais pas parler de la concurrence. Très compliqué parfois. Tu veux parler de LoL et t'es là. Mais du coup, j'avais effectivement dans le contrat, j'avais ce genre de mention. Donc là-dessus, je peux le confirmer. Non, c'est 4000%. Et comment on réagirait si nous Français, imaginons, c'est très mauvais comme comparaison, pardonnez-moi, il est tard, mais quelqu'un viendrait sur un stream Hearthstone français et dirait vive la Corse libre. Il faut l'indépendance de la Corse. Bon, la majorité des métropolitains, ils seraient là, mais qu'est-ce qu'il raconte lui et si on faisait rien derrière, les gens diraient ah d'accord, donc bizarre, ils sont pour l'indépendance de la Corse. Alors c'est une très mauvaise comparaison parce que voilà, on va pas parler oui, ce serait plus la Bretagne là-bas et des libertés tout ça et de l'oppression tout ça, mais c'est juste que c'est une histoire de politique interne d'un pays. Blizzard n'est pas politique, n'a pas vocation à être humanitaire ou autre ou à dénoncer des choses. C'est une entreprise privée qui veut faire des bénéfices. Qu'est-ce qu'elle va s'immiscer dans la politique interne d'un pays étranger? Enfin, pourquoi les gens font des raccourcis ou disent ils auraient dû faire ci ou ça? Voilà, c'était prévu dans les termes du règlement. Il ne faut pas mentionner politique ou religion ou autre. C'est fait, ça amène une sanction. Après, est-ce que cette sanction était proportionnée ou pas? Libre à chacun de voilà, mais en aucun cas c'est un rapport avec la liberté d'expression et
Et voilà, parce qu'en plus j'étais sur place, j'ai discuté face to face avec les gens de l'équipe eSport, donc qui étaient sur Hearthstone et qui m'ont donné beaucoup plus de détails que ce qu'il y a dans tout ce que vous avez pu lire ou toutes les vidéos que vous avez pu voir dessus. Donc je suis désolé de casser un mythe. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas le président chinois qui a appelé Bobby en disant ah lui il faut le bannir. Non, ça c'est pas du Par tout contre- passé comme ça. Par contre, je pense qu'on va pouvoir passer après sur justement War 3 Reforged, mais c'est vrai que par contre la manière était assez catastrophique, notamment le fait que Lee Chung n'allait pas avoir de... Enfin, il était totalement sucré sur son cash prize, etc. C'est vrai que c'était banni de compétition pendant un an. Enfin, la mesure semblait vraiment très stricte par rapport à la... Enfin, ça sentait presque l'exemple, on va dire, comme sanction plus que d'autres problèmes. Si C'est tu- possible aussi, il faut se dire à chaque fois, effectivement, tu as raison, que ça crée un précédent et que du coup, si tu tapes fort sur le premier, il n'y a plus personne qui a envie de faire ça. Parce que si tu mets juste une petite tape sur le poignet, en fait, après, tu te retrouves à gérer ça au quotidien, sur tous les streams, il y a quelqu'un qui va se balader, qui va parler de sa religion ou de son machin, et donc en fait, si tu décourages pas les gens de le faire directement en tapant fort sur le premier, et ben c'est tout le monde s'engouffre. Du coup, parlons de War 3 Reforged, un projet qui te tenait particulièrement à cœur. Puisque, encore Voilà, une fois, alors Warcraft 3 Reforged, c'est projet effectivement Warcraft 3 compétiteur, j'avais envie qu'il y ait un Warcraft 4 même, tu vois, j'avais Ah dit ouais, à non, mais mon chef Monsieur. on la blague en disant s'il y a un jour un Warcraft 4, je deviens directement responsable e-sport Warcraft 4, je pose un dibs sur le truc et ça m'appartient. Monsieur, parlez pas de Warcraft 3 choses Reforged est impossibles. annoncé. Warcraft 4. Ouais, Non, vas-y. je disais, ne parlez pas de choses impossibles. Warcraft 4, cette Ouais, arlésienne. mais là, non, ça- c'est pas du tout annoncé, les gars. Et puis, vu Warcraft 3 Reforged, je pense pas qu'il y ait quelque chose dans les tuyaux là. pense pas Mais non plus, malheureusement. sans en savoir plus que vous. Du coup, Warcraft 3 Reforged, projet avec un certain périmètre et une certaine vision au départ, qui change en cours de route, mais ce changement n'est pas communiqué correctement en interne et aux joueurs. Donc les attentes de tout le monde, même en interne, sont par rapport à ce qui avait été communiqué au départ, en amont, à l'origine. Et donc du coup, effectivement, euh, quand on voit l'annonce de repousser le jeu un peu, on se dit bon, bah, c'est bizarre, classique, pour peaufiner, voilà, c'est pas grave. Et puis en fait, sort Warcraft 3 Reforged tel que la nouvelle vision l'avait imaginé, sauf que bah, voilà, tout le monde s'attendait à autre chose, et du coup, gros, encore une fois, attente versus réalité. Et là, encore une fois, bah, avec tout ce qui s'était passé avant, ça pardonne pas. Enfin, je vais même pas défendre le truc parce que c'est vrai que même pendant très longtemps encore sur le site internet, c'était marqué des choses qui étaient fausses, genre nouvelles cinématiques ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait des trucs qui n'étaient pas vrais, qui n'étaient pas dans le produit fini. Et il y a autre chose aussi, c'est que bah, pour moi, ça a été un choc parce que on sort un nouveau jeu, puis en fait, il n'y a pas de ladder. Enfin, toutes les fonctionnalités du jeu de base ne sont. Enfin, il y en a qui disparaissent. Et j'étais dans l'incompréhension à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? D'accord, je veux bien que on passe d'un remaster plus à un remaster classique, mais pourquoi enlever des fonctionnalités du jeu, genre le multijoueur, le ladder, le jeu qui crash? Enfin, comment on laisse passer ça? Donc il y a vraiment eu cette incompréhension aussi en interne sur comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait, malgré l'extension, la demande d'extension, les mois supplémentaires, comment est-ce qu'on en arrive à un produit comme ça? Et bon, ça n'a pas loupé, la communauté nous a accueillis de la manière qu'il fait de nous accueillir, c'est-à-dire avec beaucoup de voix. Après, il y a quelque chose d'assez important quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces articles concernant le fait que le projet a un peu bifurqué. Moi, je me rappelle, et j'avais toujours appelé à la communauté à ne pas regarder que la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon, hein. Il faut regarder aussi les panels qui sont très importants, Ouais. surtout quand c'est un jeu qui vous tient à cœur. Les devs en avaient parlé, mais surtout, en fait, le problème, et qui à mon sens, parce que c'est vrai que j'ai lu, je pense comme toi, cet article qui dit que voilà, il y avait changement d'ambition, etc. par rapport à Reforged, mais moi je veux bien, mais en fait, de base, dès le départ, bah, le projet, ils ont pas beaucoup de devs, à tel point qu'ils sont obligés de sous-traiter Lemon Sky Studio, qui est un studio pas hongkongais, pardon, mince,
Sud, Asie du Sud, c'est Malaisie, je crois. Je crois que c'est la Malaisie. Ouais, enfin, c'est externalisé quoi, pour faire simple. Exactement. C'est externalisé, effectivement. Un studio malaisien, il me semble. Et Mais comme et- c'était le cas pour Remastered. Pour StarCraft Remastered, ça a été le Mais- cas, mais personne ne le sait. mais du c'est vrai qu'ils l'ont. Pas dans le sens où c'est caché, c'est juste que si tu mets pas ton nez dedans, tu le sais pas en fait. Et tu sais pas. C'est une pratique commune en fait. Sur des projets comme ça, sur des petits projets, assigner des ressources à temps plein dessus. Encore une fois, bénéfice versus investissement. Des fois, on se dit, bah, payer quelqu'un en externe, c'est plus simple. Mais d'ailleurs, c'est vrai que tu le dis parce qu'en plus, vous pouvez aller sur le site de Lemon Sky Studio et il y a les artworks. On voit les artworks de Stukov notamment refaits, etc. Donc effectivement, moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était aussi eux qui avaient bossé sur le StarCraft 1 Remaster. Donc moi, ça me fait doucement rigoler par contre de l'interview où ils disent que finalement ils ont changé en cours de route. Alors, je sais pas ce qui a été fait en interne, mais je pense qu'il y a eu 2 sons de cloche et il y a eu des promesses qui étaient pas tenables dès le départ en fait, parce que et même il y en a après il y a quand même des promesses qui ont été mal comprises par la communauté hein, aussi à ce niveau-là, mais d'autre part, genre en fait ils peuvent, parce que certains s'attendaient à aussi le titre Reforged, donc tu t'attends à ce que ce soit pas un remaster mais un remake, ce qui a jamais été vendu par le coup par Blizzard, mais d'un autre côté il y allait avoir de nouvelles fonctionnalités, autre chose, et au final comment ils peuvent tenir ça, sachant que le travail de SC1 Remaster est bon, mais c'est pas non plus c'est un remaster assez classique, assez lambda somme toute, et vouloir annoncer parce que ce qui est bizarre c'est qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'en fait ils ont mis les yeux beaucoup plus gros que le ventre avec War 3 Reforged, mais dès le départ, parce que c'était une petite équipe War 3 Reforged en fait, une petite équipe chez Blizzard à tel point qu'ils doivent même externaliser aussi à sur d'autres studios, donc dès le départ moi je suis même en mode mais enfin non quoi, genre le projet c'est remaster, c'est tout, il n'y a pas d'histoire de on va faire des milliards de trucs et tout, et d'ailleurs certains évoquent que c'est un rétropédalage, j'ai plus l'impression qu'il y a l'équipe com qui s'est emparée du truc en mode on va faire et probablement peut-être le directeur aussi, parce que le directeur de l'équipe classique d'époque est énormément dans la sauce, ça va nous servir de transition aussi après concernant le harcèlement au travail aux États-Unis. J'ai oublié le nom du monsieur, mais c'était le responsable de War 3 Reforged notamment J'ai oublié son nom aussi, mais qui est parti. qui a été limogé qui a été remercié, dirons-nous, pour harcèlement. A passé plus de temps avec sa famille. Voilà. C'est souvent comme ça que c'est marqué dans les emails. Mais du coup, pour notamment le travail apparemment horrible sous sa direction. Donc c'est vrai que c'est très 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 étonnant de lire que oui, il y a eu rétropédalage. Moi j'ai surtout l'impression qu'en fait l'ambition initiale était impossible à tenir pour un remaster et qu'il y a eu une incompréhension même au sein même du studio. Et après, voilà, parce que de ce que j'ai entendu, c'était un projet qui était aussi que Mike Morhaime Tenez à cœur. avait validé avant son départ et avait oui. peut-être discuté effectivement avec certains devs qui, recevant des ordres de Mike, ont dit ah bien sûr, ouais, on le fera. Et en fait, Mike est parti après et bon, tu vois, ça a été un peu le successeur Jab a peut-être pas forcément, tu vois, s'est dit on va mettre les moyens derrière, j'en sais rien. Enfin, on sait pas, tu vois, tout ce qui a pu se passer en tractation à très haut niveau. J'ai eu un commentaire dans le chat et c'est vrai aussi. Pour ce qui est des fonctionnalités qui sont pétées, c'est vrai que Warcraft 3 normal et l'extension aussi était un peu séparé de Battle.net dans le sens où par exemple moi je m'étais fait voler mon compte Warcraft 3 quand je suis arrivé chez Blizzard. Day One, je suis allé voir le support client, j'ai dit bon, maintenant voilà, mon compte c'est ça, j'ai le master, je veux le récupérer. Et en fait ils m'ont dit non mais c'est des comptes legacy, c'est pas rattaché au même truc de support client, on peut pas y accéder, c'est foutu. Donc il y a peut-être aussi un transfert technologique qui est pas possible, qui a pas été possible. Et quand on a basculé, parce que maintenant Warcraft 3 Reforged est sur la nouvelle infrastructure Battle.net, donc en réseau avec tous les autres jeux, les listes d'amis, tout ça, ce qui n'était pas le cas avec le Warcraft 3 normal. Et bah du coup ça a peut-être complètement pété pendant le transfert et du coup toutes les fonctionnalités ne fonctionnaient pas quoi. Et c'était pareil, trop d'investissement technologique de mettre tout ça à jour. Et encore une fois, décision de business peut-être de décider de dire on les met pas pour ce que ça va rapporter, on s'embête pas. Parce que ce qui est certain, c'est que c'est pas un projet gigantesque War 3 Reforged, puisque c'est un remaster. Les remasters généralement du point de vue de l'entreprise, c'est plus on met peu de monde. Ça va être la machine à billets facile pour pouvoir financer les gros projets en
en préparation, par exemple Diablo 4 et Overwatch 2. Donc, parce qu'au final, War 3 Reforged, c'est surtout le principal problème, j'ai envie de dire, c'est surtout qu'il sort pas fini en fait. Il sort avec au moins un an d'avance. Hein. C'est flagrant, c'est flagrant. Enfin, c'est flagrant d'un point de vue infrastructure. C'est con, mais StarCraft 1 Remaster, il y a une touche pour passer du mode Legacy, comme tu dis, de l'ancien mode au mode refait. Pareil pour Diablo 2 Resurrected. War 3, non, il faut passer par une option. Tu dois quitter ta partie pour pouvoir refaire. À la sortie, énormément d'instabilité et de désynchronisation. D'autres problèmes liés aux régions, notamment les doublages, mais bon, ça c'est Ouais, voilà, ça fait. ça c'est localisation. Après, voilà, c'est- en considération qu'il faut peut-être prendre aussi, c'est il y a peut-être une considération financière. Euh, c'est un système, je ne suis pas spécialiste de la loi américaine, mais il y a peut-être un système où quand on met en place des précommandes et quand on annonce qu'un jeu va sortir à telle date, enfin en n'étant pas précis, il y a peut-être une obligation légale de le sortir à ce moment-là. Et que du coup, quand on annonce Reforged et qu'on dit sortie en fall, et qu'en fait on fait déjà une petite rallonge et qu'on le sort l'année d'après, en fait ça se trouve on n'a peut-être même pas le droit légalement de le sortir. Bah, pour le coup, je sais qu'il y a un truc, mais parce que là, par exemple, je viens d'apprendre aujourd'hui que Total War Warhammer 3 avait été repoussé un peu comme Reforged. Et au final, ils ont donné la date de sortie aujourd'hui, parce qu'ils avaient dit fin 2021. Finalement, c'est début 2022 et c'est fin février 2022, quelque chose comme ça. Bah peut-être, il y a peut-être une contrainte légale dont on n'est pas au courant, qui si tu respectes pas, bah, le gouvernement américain, Te parce que c'est une taxe. société américaine, te tombe sur le coin de la tête. Et là c'est pas la même. Et donc en fait tu dis soit je me prends une amende de fou parce que c'est entre guillemets publicité mensongère, je me suis engagé sur une date, je la tiens pas, et c'est le gouvernement qui m'attaque et ils vont m'ouvrir en deux parce que l'amende elle est proportionnelle au chiffre d'affaires, ou je mécontente potentiellement des millions de joueurs qui ont acheté la boîte, mais ça me coûtera moins cher que l'amende. Toujours pareil, la balance risque versus bénéfice. Donc ça se trouve c'est ça. J'ai pas la réponse. Donc partez pas dans le chat, partez pas en live sur des trucs de complot ou machin. Mais voilà, on n'aura jamais la réponse à ces questions-là. Il y a peut-être quelques personnes dans le Blizzard qui ont la vraie réponse. Tout ce qu'on peut faire nous, c'est supposer en fonction des éléments qu'on a. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que il n'aurait pas dû sortir en l'état et que c'était pas à la hauteur des attentes. Et petit rappel aussi concernant l'après War 3 Reforged et l'avenir de War 3 Reforged. Un an après, ou 8 mois après, je sais plus, je sais qu'il y a eu un question-réponse, je crois, fin de... Reforged est sorti quoi, en 2019 ? Je sais plus si c'est 2019. Oui, c'est 2019 la sortie de Reforged. En tout cas, genre 6-8 mois après, il y avait un question-réponse où on avait des annonces, des informations concernant la sortie du mode ladder quasiment un an après la sortie du jeu. C'est plus que d'une annonce parce qu'il y avait du tangible, on avait une capture d'écran, je sais pas si tu l'avais vu, avec le nouveau système de ladder, avec les cadres, les profils, etc. Donc c'était quelque chose de très concret pour le coup. Et malheureusement on ne le savait pas à ce moment-là. Il y a eu... Moi mon call c'était... Ça doit être 2019 parce que mon call c'était BlizzConline. C'est soit... Je sais plus si c'est 2020 ou 2019. Mais en tout cas... Ça doit être 2020 en fait. Mais mon call était que la BlizzConline, on allait avoir plus d'infos sur War 3 Reforged. Ma grosse surprise, ça a été qu'il n'y avait rien du tout concernant War 3 Reforged. Et en fait, récemment, on a appris notamment le fait que l'équipe classique de Warcraft était complètement restructurée parce que notamment le chef de classique est... Et je rappelle, j'ai vu dans le chat, non, c'est pas Afrasiabi. Afrasiabi, c'est l'équipe pour World of Warcraft. Et c'est encore pour d'autres choses. Mais du coup, c'est plus harcèlement sexuel que harcèlement tout court d'ailleurs. Mais lui, en tout cas, c'est le responsable, dont j'ai oublié le nom, de l'équipe classique de Reforged. Eh bien, toute l'équipe classique a été, on va dire, un peu remaniée. Il y a eu c'est une restructuration, il y a eu beaucoup de changements, à tel point qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. J'imagine que toi, t'as pas vraiment de détails là-dessus. Non. On a plus accès. Enfin, c'était déjà compliqué à l'époque d'avoir accès, d'avoir la visibilité sur toute la taille des équipes. Mais depuis toutes ces controverses, tout ça, les leaks qu'il y a, ça a été vachement renforcé, l'accès aux informations. Et donc du coup, on a plus accès un peu aux organigrammes des équipes. Donc je pourrais même pas répondre, savoir quelle est la taille de l'équipe Heroes, est-ce qu'elle est toujours au sein de Classic, est-ce qu'elle est RO à part,
Vicarious Studios dans tout ça. Est-ce ils ont été intégrés ou pas? Aucune idée. Parce que je sais qu'on a eu des infos concernant Vicarious qui maintenant fait partie de Blizzard. À la base, cette équipe-là est spécialisée dans les remasters, ce qui est plutôt encourageant pour Reforge. On sait que une bonne partie du studio Vicarious maintenant bosse pour Diablo 4, puisque leur expertise sur Diablo 2 Resurrected a fait que les gars, vous allez pouvoir bosser sur Diablo 4, vous connaissez bien la licence maintenant. Et d'un autre côté, on sait qu'il y a une autre partie, on ne sait pas vraiment où elle est envoyée. Donc on ne sait pas ce que sera du Overwatch 2 ou est-ce qu'ils vont continuer sur les remasters. Et potentiellement, moi j'espère en tout cas que les fonctionnalités promises par Reforged puissent sortir sous la main par exemple de l'équipe fraîche et neuve de Vicarious Studios, qui aujourd'hui maintenant est Blizzard New York. En espérant que la tâche soit pas insurmontable en termes de dev, parce que c'est se plugger sur un truc, essayer de faire entrer peut-être un cercle dans un triangle, et des fois ça peut ne pas passer. Mais donc on va croiser les doigts pour le meilleur. À côté de ça, donc ça c'était concernant War 3 Reforged, ça nous fait la transition puisque Reforged a été pas mal entaché par tout ce qui est harcèlement. Le procès en cours, notamment concernant Activision Blizzard, et le fait qu'il y ait eu notamment... Alors, on idéalise souvent Blizzard, je le vois très fréquemment pour être créateur de contenu. On idéalise très souvent l'ancien Blizzard. L'ancien Blizzard, c'était beau, c'était doré, c'était la passion qui était dans les veines, littéralement. Il ne s'intéressait pas à l'argent, il n'y avait pas d'argent, c'était uniquement de la passion. Et l'âge d'or de Blizzard, avec le succès de World of Warcraft, notamment Wrath of the Lich King, etc. L'âge d'or de Blizzard, Diablo 2, Warcraft 3, World of Warcraft, et ensuite c'était terminé, ce n'était plus le Blizzard tel qu'on l'avait connu. Et du coup, c'est une période qui, avec le recrutement de l'équipe World of Warcraft, a connu par exemple un autre, on en a parlé un peu, Afrasiabi et d'autres, dont on n'a pas tous les noms, mais tout simplement d'une équipe de développement, et donc faisant partie de la vieille garde, j'ai envie de dire Blizzard, même si c'est pas la plus vieille garde, ça fait partie de la vieille garde parce qu'ils ont plus de 15 ans dans l'entreprise. Au final, certaines de ces personnes-là, pas toutes bien sûr, certaines de ces personnes-là sont complètement dans la sauce à l'heure actuelle. Ça fait 2 ans que les enquêtes ont commencé, donc c'est quelque chose, le droit c'est quelque chose qui met du temps. Et la plupart d'ailleurs ne sont plus chez Blizzard actuellement, elles ont été soit limogées, soit licenciement. Elles sont parties d'elles-mêmes, certaines sentant que le vent tournait. Sur ces affaires-là, tout est vrai. Il n'y a pas à chipoter. C'est pas tant de l'avoir vu moi-même, parce que j'ai pas eu j'ai pas eu l'occasion, ou alors je m'en suis pas rendu compte, de voir des comportements qui étaient en Europe, en tout cas dans les équipes dans lesquelles j'ai été, parce que j'ai jamais été dans les équipes de dev, mais déjà c'est trop généralisé pour que ce soit faux. Je veux dire, il y a trop de témoignages de personnes différentes, des fois sur les mêmes personnes, voilà. Donc c'est quand il y a trop, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a forcément quelque chose. J'ai aucun doute là-dessus. Il faut pas oublier aussi que alors on était un peu épargné en Europe. Je vais faire juste un petit détour par l'Europe. L'Europe, historiquement, avant que le nouveau DG arrive, il y avait un DG et ses 3 direct reports, donc les 3 collaboratrices, parce que c'était 3 femmes. Il y avait 3 femmes sous lui, son équipe en direct sous lui, c'était 3 femmes. Et chez Blizzard, il y avait plusieurs femmes directrices à Versailles. Donc il y avait des grosses équipes sous elles, qui avaient des très grosses responsabilités, qui faisaient partie du comité de direction. Donc la place, il y avait aussi un très fort groupe de LGBTQ+, qui Women in Games aussi, qui était porté par plusieurs employés. Donc côté européen, on va dire qu'on est un peu plus avancé que les Américains sur ce qui est le droit à différence, tout ça, l'acceptation de l'autre. Alors il y a toujours des problèmes de salaire, et puis il y a toujours un peu, tu vois, de misogynie un peu latente, culturelle, qu'il faut gommer, c'est sûr. Mais en tout cas, la situation est loin d'être aussi catastrophique qu'aux États-Unis. Mais les États-Unis, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est culturel. Ils ont une culture qui est terrible, qui est comme ça.
Quand on voit les films American Pie ou tous les films qu'on voit sur le sport, ou même les séries américaines, les Suits, avocats sur mesure, les Dr House, c'est des mecs, des mâles alpha qui détruisent les autres, qui les traitent comme des merdes et qui s'en sortent toujours, qui ont jamais aucune répercussion, qui sont jamais virés ou machin. Et c'est voilà, dans l'inconscient des gens, c'est renforcé. Et voilà, et donc ils se croient tout permis, et puis c'est les devs. Il y en a qui sont là depuis super longtemps, ils ont roulé sur l'or. Ils ont sorti plein de jeux, ils ont le syndrome de Dieu parce que tout ce qu'ils ont sorti comme jeu depuis qu'ils sont chez Blizzard, ça a toujours fonctionné. Donc ils se croient tout permis. Et ouais, effectivement, ça donne cours à des comportements, des remarques et des visions qui n'ont pas lieu d'être, qui devraient être mais très fortement réprimandées. Et là, c'est très dur parce que c'est très ancré dans la culture, pas que la culture de l'entreprise, mais c'est très long à changer. Donc c'est qu'on en est qu'au début de cette histoire parce que les efforts qu'il va falloir faire vont être faramineux de toutes les personnes de l'entreprise. Il faut que les langues se délient, il faut que tous les gens qui ont vraiment abusé, même sans aller jusque pas au harcèlement physique, mais même ceux qui ont rendu misérables leurs collaborateurs ou d'autres membres d'équipe ou qui ont abusé de leur position pour traiter les autres comme de la merde. Techniquement, il faut tous les faire sauter et ça peut être aussi effrayant parce que ça se trouve, ça représente un bon nombre d'employés, mais c'est un ménage qui est nécessaire pour repartir sur des bases saines. Et voilà, on en est qu'au début et je compatis et voilà, on a beaucoup de travail de réflexion aussi en interne à se dire mais est-ce qu'on a vu des comportements qu'on n'a pas mentionné, tu vois, tu as le sentiment Ouais, de tu poses la culpabilité de te question. dire mais c'est des gens, est-ce que j'aurais dû le voir? Est-ce que alors nous en Europe, il n'y a pas eu ce genre d'histoire. Il y en a eu des cas au fil des années qui ont été réglés par les ressources humaines et il y a eu des sanctions, des fois non, enfin voilà, en fonction du résultat de l'enquête. Mais pour tout ce qui est des US, il y en a beaucoup qui interagissent avec les US au quotidien. Alors on n'est pas avec eux, on les a en réunion, mais à se dire. Et là, quand il faisait ces blagues comme ça, est-ce que j'aurais dû, mais Voir c'était quelque pas, tu chose. vois, où est la ligne? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est pas acceptable? C'est très dur. C'est très dur. Il y a des choses, voilà, les choses qui sont rapportées sont horribles et ça, tu vois, tu te poses même pas la question. Tu sais que c'est au-delà de la limite, mais Surtout. où est-ce que tu traces la ligne dans le sable pour dire ça c'est ok, ça c'est pas ok? C'est super compliqué parce que il y a des différences culturelles. Et en fonction aussi, il y a des gens avec qui tu vas pouvoir faire des blagues, tu sais, ton pote d'enfance, tu vas pouvoir tout lui dire, le traiter de tous les noms, il n'y aura aucun problème. Mais c'est quelque chose que tu peux pas faire avec un inconnu. Donc toi, il y a aussi toute la question de est-ce que tu connais les gens autour ou pas, qu'est-ce qui est acceptable avec des inconnus ou non. Donc toutes ces questions-là, faut se poser et ça va prendre un temps fou de réassainir tout ça et de repartir sur des basses scènes. Ce n'est vraiment que le début. Sachant que pour aller un petit peu là-dessus aussi, au final, on voit, enfin par exemple, Afrasiabi, il était déjà blacklisté, enfin genre il était déjà connu, il avait déjà cette réputation depuis très longtemps. Il avait déjà, je crois qu'il avait bossé sur DAOC avant de rentrer dans l'équipe pour World of Warcraft. Il avait une très mauvaise réputation. Et c'est des choses qu'on connaît depuis au moins 10 ans, d'encadrement d'extérieur, etc., de choses. Donc ce qui est... Et le pire, ce que j'ai envie de dire, ce qui est terrible pour Blizzard actuellement, c'est que ces personnes ne sont plus chez Blizzard. Depuis certains, Afrasiabi, ça doit faire 1 an et demi qu'il a été dégagé de chez Blizzard. Alors, ils ont clairement, tout au long des années, été protégés, notamment par la vieille garde. Parce que je sais que Mike Morhaime, notamment, on peut dire qu'il est très passionné, tout ça restait ses potes. Et il est aussi dans la sauce à l'heure actuelle parce que il a protégé ces personnes-là. On a des preuves qu'il y a des mails qui avaient été envoyés à l'époque pour demander des choses. Aucune mesure avait été prise. Donc c'est vrai que ça casse un petit peu cette image de l'ancien Blizzard c'était mieux, le nouveau c'est terrible, quand tu sais qu'en fait le procès actuel... Donc c'est une culture, c'est vraiment une culture. Donc cette culture elle est là, peut-être pas forcément depuis le début, mais parce qu'au début c'était que des mecs. Mais tu vois, c'est pernicieux, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est voilà, un jour quelqu'un fait une blague salace, il est pas repris devant les femmes, et puis après ça devient la norme, et puis après c'est un environnement qui est toxique. Soit pour les femmes, soit pour les minorités, on se permet des blagues racistes sous couvert qu'on rigole, tout ça, et en fait c'est des choses où
techniquement, il faudrait rien laisser passer dès la première fois que ça arrive. Et directement, pareil, faire un cas d'exemple, hein, on reprend de Butching de tout à l'heure, c'est le premier qui fait un écart, et ben hop, il saute. Et le suivant, qui voulait faire une blague dépassée, il se dit bon bah je me rappelle que Polo, ça s'est mal passé pour lui, donc ma blague de merde, je vais me la garder. Et plutôt que de faire une blague sur la taille de sa robe, je vais plutôt écouter ce qu'elle a à dire. Voilà. Donc le problème, c'est qu'une fois que tu laisses passer, après c'est toujours pareil, ça crée des précédents. Si tu laisses passer, la personne d'après qui fait une blague, on lui dit mais dis donc, de quoi tu te permets? Elle dit ah bah oui mais l'autre fois lui machin, personne n'a rien dit, donc intouchable, hein, ça c'est ok. Donc c'est vraiment important de mettre les bases dès le début, de casser des bouches quand il faut sur les gens qui ont des comportements inacceptables au boulot. Mais encore une fois, ça va prendre le temps et c'est par-dessus tous les autres problèmes que rencontre Blizzard en ce moment. Donc c'est une top priorité du management, ça c'est sûr, parce que c'est un peu le pire de ce qui peut arriver. Ça peut aussi avoir un impact sur l'action. Donc c'est pris très très au sérieux, que ce soit par Blizzard ou par Activision. Mais pareil, il y a encore tellement d'employés. C'est des grosses machines, c'est pas des voiliers, c'est des paquebots super longs. Donc pour tourner, il faut beaucoup de temps. C'est pas la manque de volonté, c'est juste que entre le temps où le capitaine il tourne le truc et il tourne Que la salle le des machines gouvernail et répond. que le bateau tourne, ça prend un peu de temps, c'est pas un voilier. Et- Donc Vas-y, vas-y. continue. Je voulais pas te. Non, mais donc voilà, faut être patient, faut et faut penser aussi aux employés qui restent pour le changement parce que c'est facile, enfin c'est facile, c'est jamais facile, mais partir dans ces moments-là. Pour son bien-être, c'est cool, mais ça veut dire que les gens qui restent sont peut-être ceux qui sont face aux personnes qui les ont abusés et il n'y a plus personne pour les aider. Donc les alliés qui restent, qui se battent, il y en a sur Twitter là qui font Oui. qui interpellent la direction, tout ça, qui très régulièrement, qui s'interdit bien sûr officiellement la retaliation, donc de se venger entre guillemets, que l'entreprise se venge sur un employé qui dit du mal d'elle. Notamment sur les cas de harcèlement, mais il y a toujours la peur aux États-Unis d'être viré du jour au lendemain. Quand Et le droit un du faux travail. prétexte, voilà, donc après, il faudrait prouver que c'est parce que j'ai dit du mal que vous m'avez viré, pas uniquement sur mes performances. Mais donc les gens qui se battent aux États-Unis sont très très courageux. Et moi, quand je vois des messages des gens qui remettent en douce les témoignages et tout, je fais mais. Enfin, vous vous rendez pas compte du mal qui est fait et en fait c'est des gens qui indirectement cautionnent ce que font les autres. De dire non mais c'est exagéré, tout machin, mais quand ça fait 15 ans que tu te fais harceler par des mecs, qu'on te fait plein de remarques sexistes et tout, pareil, une fois ça va, deux fois, voilà, mais quand ça fait 5, 10, 15 ans, bah, y a enfin, c'est juste invivable et ça crée des traumatismes. Qui sont durables, qui affectent les gens tout le long. Et on mentionne les femmes, mais il y a aussi les minorités, il y a les gens trans ou voilà qui sont non binaires, enfin Même, comme ça, mais juste, qui, même qui minorité subissent ethnique. aussi des formes de discrimination qui n'ont pas lieu d'être. Alors que tu vois, Blizzard se veut un environnement où voilà, peu importe qui t'es, venez comme vous êtes, un peu à la McDonald's ou ça c'était un peu ce qui. Enfin, moi j'étais surpris, tu vois, quand je suis arrivé à Blizzard Versailles. Enfin, il y a plein de gens qui sont gays ou non binaires, on a même des trans. Il n'y a aucun problème, tu vois, ils sont acceptés comme ils sont et ils te disent bah vous m'appelez elle et tu dis bah pas de souci, tu vois, et tu dis she dans l'email. Alors c'est plus simple en anglais parce que t'accordes pas, t'as pas les e donc c'est plus facile pour les adjectifs, mais même si je t'amène à parler en français, bah t'es pas idiot, tu fais l'effort de te rappeler que ah oui c'est elle, donc je vais l'appeler elle, et puis je vais pas en mourir si je le fais. Et elle va se sentir mieux, et elle va se sentir incluse dans l'entreprise, elle va se sentir valorisée, et voilà, c'est des petites choses, mais voilà, on pourrait tellement en parler, mais c'est catastrophique, et ça va prendre un temps fou pour que ça s'améliore. Je pense, enfin, il y a un truc, enfin, il y a deux éléments moi, que j'ai envie d'évoquer. C'est ce qui est incroyable aussi, c'est le torrent de haine à l'égard actuellement d'employés qui sont actuellement chez Blizzard, et surtout même pas forcément que de la haine, mais juste de l'incompréhension et de certains qui ont entendu vaguement parler du procès, du coup qui coupent leur abonnement par exemple sur World of Warcraft ou qui arrêtent, qui boycottent un petit peu Blizzard, alors qu'en fait en faisant ça, et je suis pas en train de... C'est pas Bobby qui m'a envoyé un SMS, vas-y dis du bien de mon entreprise, mais en fait les premières personnes impactées par ça
je veux dire, les harceleurs qui sont dans la sauce, ils sont plus chez Blizzard. Alors il en reste peut-être un ou deux bien sûr qui ont réussi à passer outre les mailles du filet, mais à l'heure actuelle, ceux qui souffrent le plus, c'est justement les victimes de ce harcèlement. Et du coup, à l'inverse, il faudrait soutenir justement les employés qui sont restés et qui justement essayent de faire avancer et changer les choses. Et ça, je vois en fait le décalage qui est dramatique, c'est qu'à l'heure actuelle, limite, on boycotte Blizzard, alors que c'est presque le moment où les employés, en tout cas, qui étaient harcelés, ont le plus besoin d'aide, et c'est notamment par le biais de... je pense parce que c'est surtout l'équipe World of Warcraft qui est concernée, donc c'est pour ça que j'évoque les abonnements World of Warcraft. Un mais... peu de partout, faut pas juste réduire à World of Warcraft. Non, bien sûr, partout. mais c'est surtout... aussi dans les fonctions de support. Bah, on l'a vu, Diablo 4. Il y a du harcèlement, il y a des témoignages aussi de femmes envers femmes. De femmes envers d'hommes aussi, donc ça va dans tous les sens, entre guillemets, tous les sens, c'est pas genré uniquement harcèlement homme-femme qui fait des avances sexuelles ou autre, il y a de tout, il y a des témoignages divers et variés, oui, la majorité c'est des hommes envers des femmes, mais il y en a partout dans tous les départements, et pareil, ça serait mettre un peu trop sous le tapis de dire ouais c'est principalement World of Warcraft, faut pas oublier qu'il y a les autres et faut faire le ménage de partout. Mais à côté de ça, donc l'autre point, c'est après faut pas oublier que les États-Unis c'est très très particulier. On a un système où, enfin, les états d'esprit, enfin, il y a tellement des retards au niveau sociaux, au niveau de certaines choses, que forcément tu as d'un côté un harcèlement et quelque chose de très très toxique. Alors c'est pas propre aux États-Unis, qu'on soit clair, mais c'est vrai que de l'autre côté, du coup, tu as cette réaction opposée qui, d'un point de vue européen, paraît étrange. C'est notamment par exemple la suppression des tableaux, ce genre de choses sur World of Warcraft, qui est pas très bien compris par une grande partie de la communauté. C'est bien que tu le mentionnes. Les employés Blizzard, c'est des employés, donc ils ont périmètre dans leur job où ils ont une incidence sur un certain nombre de choses. Et chacun à son niveau, il y en a qui se disent comment est-ce que je peux aider l'entreprise à aller dans le bon sens. Et ça se trouve, il y a un artiste, lui, son périmètre, c'est des portraits. Voilà. Il peut, de son propre chef, décider de changer des portraits et de se dire tout ce qui est considéré maintenant comme du harcèlement ou qui est dégradant pour tel ou tel type ou telle minorité, je vais le changer. Et du coup, ça se trouve même, il a peut-être même pas il peut même pas le faire de son propre chef. Ça se trouve, il faut qu'il demande à son manager parce que il est payé normalement pour faire un job et un remplacement d'art ou de choses dans les jeux, c'est pas censé être sa description de poste. Donc voilà, ça se trouve, il demande à son manager est-ce que je peux faire ça, et son manager lui dit je t'autorise par exemple 2 heures par semaine à passer du temps pour clean un peu tel ou tel truc. Parce qu'il y a aussi la théorie du complot. Et du coup, il se dit j'aimerais bien changer ci, mais j'ai que 2 heures par semaine, donc j'aurais pas le temps de le faire pour l'instant. Il faudrait qu'on soit plus, il faudrait qu'on soit organisé. Mais les gens, ils ont un besoin de faire du changement maintenant. Donc même si c'est des petites choses, ils font du changement, ils essayent de changer les choses dans la bonne direction. Et voilà, c'est tout bête, mais bon, c'est des trucs de bateau, des citations bateau, mais la plage c'est fait de plein de grains de sable. Et si tu ajoutes plein de grains de sable, au bout d'un moment, ça te fait un joli tas de sable, et puis quand on a des millions, ça te fait une plage. Mais du coup, il faut accepter que des fois, ça soit qu'un petit grain de sable. Et oui, quand on regarde la big picture, quand on voit ça de loin, on se dit, non, mais les gars, changer juste les portraits, il y a d'autres choses plus importantes. Mais oui, mais la personne qui l'a fait, elle a peut-être pas le pouvoir décisionnel pour changer d'autres choses. Elle a pas le pouvoir de réprimander, de virer des gens. Elle a déjà fait ses retours. Ça se trouve, elle a déjà fait plusieurs fois des rendez-vous avec les ressources humaines pour dénoncer des choses. Ça n'a jamais été suivi. Donc elle se dit, j'ai fait la voie normale. Qu'est-ce qui me reste pour avoir de l'impact ? Voilà, je peux changer des portraits, donc j'ai changé des portraits. Et donc faut vraiment pas... Voilà, et c'est pareil pour l'équipe Overwatch. Les gens disent, non mais Overwatch 2, c'est quand même plus important que vos changements de nom de McCree, mais voilà, c'est pour les équipes de dev, ils ont pas le pouvoir de changer, de dire on sort pas Overwatch 2 tant qu'on n'a pas clean Overwatch 3, ils ont absolument pas le pouvoir de le faire. Donc qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact. Voilà. Et c'est aussi un impact pour eux. Il faut comprendre que c'est un processus qui leur permet aussi eux d'aller de l'avant et
de faire face à cette situation, à cet environnement, et de se dire bah voilà, quand même on arrive à changer des choses. Et encore une fois, je trouve ça dommage que les joueurs soient encore nombrilistes et auto-centrés à se dire oh non mais bon, parce que je voulais hein, les arts et le changement de Macri, qu'est-ce qu'on en a à faire? Franchement, sortez les jeux quoi, sortez-vous les doigts, bizarre hein. On s'en fout, vous avez déjà viré les harceleurs, c'est bon, hein, on passe à autre chose hein. C'est voilà, ça se demandait si certains ont déjà bossé dans des boîtes quoi. C'est pas forcément des grandes boîtes, mais juste bosser de leur vie en fait et être confronté à des situations comme ça qui sont immorales et se dire mais qu'est-ce qu'ils feraient à leur place quoi. Des fois je me demande voilà. Parce qu'il y a aussi un autre problème moi que je voulais aborder, c'était le fait que j'ai vu malheureusement par des personnes que j'admire en plus, en France en tout cas, qui ne connaissaient rien du dossier de cette histoire et qui tout de suite se sont dit que c'était les décisionnaires, les décideurs, le haut Activision Blizzard qui fait ça pour essayer de se racheter une image. Alors clairement ils sont plutôt mal en point, donc ils ont plutôt intérêt à racheter leur image, ça c'est certain, c'est incontestable. Mais ça a été confirmé par les devs de Blizzard, par les devs de World of Warcraft notamment, et par les équipes, et ça a été reconfirmé récemment. C'est le petit employé de chez Blizzard qui fait ces changements. C'est pas Bobby Kotick qui s'est sorti ses petites lunettes et qui a commencé à faire du codage pour essayer de changer ça. Parce que j'ai vu des conneries là-dessus en mode oh là là, voilà, c'est l'entreprise qui essaye de se vendre, machin. Pour le coup, ça, c'est des changements qui. Il y a certains changements d'ailleurs qui m'énervent parce que justement, ça va à l'encontre du message. Je pense aux jumelles de Leishen, on va pas rentrer trop dans les détails, mais où bah, limite ça donne l'impression que Leishen c'est un mec cool alors que bah, non, en fait c'est un connard, donc oui, forcément il se comporte comme un connard, et que du coup, bah, peut-être que le dev à ce moment-là, quand il a changé ça, bah, il a oublié le plan plus global, on va dire, mais beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a tendance à un peu vite partir sans essayer de comprendre les raisons et autres, et c'est vrai que nous de notre côté on se rend pas compte de tout ce qui peut se passer comment dire, sous le rideau tout simplement, hein, ce qui peut se passer derrière le rideau plutôt. Peut-être on peut avancer, essayer de conclure aussi concernant le présent et l'avenir, et aussi peut-être la place d'Activision. On en a déjà peut-être un petit peu parlé, mais la place d'Activision au sein de l'entreprise de Blizzard, parce qu'il y a aussi cette fameuse cette idée que Blizzard est le gentil et qu'Activision est le méchant, et que Activision serait en train de prendre petit à petit le contrôle sur Blizzard. Et toi t'en penses quoi là-dessus? Il y a un rapprochement entre les deux structures, c'est sûr, mais c'est pas prise de contrôle d'Activision. Voilà, je veux dire, à en entendre certains, on a l'impression qu'il y aurait des gens avec des lunettes noires, en costard noir, un peu Man in Black, avec un badge Activision qui serait dans les open space et qui nous dirait quoi faire au quotidien. Les interactions que, en tout cas, on avait avec Activision, que ce soit côté e-sport, que ce soit le digital marketing, ça a toujours été de la bonne entente, et tous les employés Activision, c'est des employés aussi qui, eux, ça fait marrer peut-être certains, mais quand on parlait avec des employés Activision, quand ils entendaient des rumeurs de rapprochement, ils avaient peur pour leur poste. Ils croyaient que c'est eux qui allaient sauter, qu'ils allaient être mangés par Blizzard. Alors que tout le monde se dirait, attends, Activision possède le groupe Activision Blizzard King, mais donc faut pas croire que c'est tous des gens, des requins avec des dents acérées de fou. Non, ces gens-là sont des gens normes aussi, qui ont un job, qui font leur job du mieux qu'ils peuvent. Ils sont dans un environnement complètement différent, qui est beaucoup plus mono-franchise, avec un rythme qui est beaucoup plus effréné que celui de Blizzard. Quand tu leur dis, nous on sort le jeu quand il est prêt. Ils sont là, ils sont envieux quoi, parce que eux, c'est tous les ans on sort un Call of Duty, c'est pas une question qu'ils soient pas prêts ou pas, c'est ce qui fait rentrer le cash. Donc il faut que le jeu soit bien, il faut que la communication soit bien, il faut que tout soit millimétré. Et les mecs, ils sont en ordre de marche, ils courent toute l'année, les gens d'Activision. Ils ont jamais de moment un peu plus calme comme on veut avoir à Blizzard. Donc tous les employés avec qui on travaille, ils sont alors au début, quand on a vraiment commencé les débuts de rapprochement, il y a un peu le syndrome du chien, tu sens les fesses de l'autre. Tu apprends à connaître son odeur, c'est un peu bon, voilà. Mais c'est ça. Mais ça a été, on parlait de synergie, d'économie d'échelle, de CD, de s'envoyer des bons plans autres. Moi, j'étais en relation avec la personne en charge des influenceurs côté
côté Activision, et on était en train de mettre en place une stratégie globale, propre à Activision Blizzard, et on essaie aussi en contact avec King pour essayer d'avoir une approche un peu plus globale, pour trouver plus de synergie, pour faire des économies d'échelle, pour peut-être mutualiser les budgets, pour faire peut-être des plus gros événements, des plus grosses OP, enfin voilà, et il n'y avait rien de mal, et personne ne nous a dit il faut que tu travailles avec Activision ou il faut que tu travailles avec King. C'est juste que c'est de la bonne entente et c'est de l'utilisation intelligente des ressources. Et il y a assez de travail pour tout le monde, et ça posait, enfin voilà, on n'était pas beaucoup, j'étais tout seul, il était tout seul chez Activision et pareil chez King. Donc on savait qu'on n'allait pas, il n'y en a pas un qui allait se retrouver avec le boulot des deux autres, quoi. Donc il n'y a jamais eu aucun problème, et c'est vraiment, si les gens ont à blâmer entre guillemets, et c'est vraiment entre guillemets, c'est vraiment tout en haut que les décisions sont prises, et je vais même pas dire Bobby, parce que Bobby il va pas appeler Jab pour lui dire il faut que tu me sortes Diablo la semaine prochaine. La preuve, c'est qu'on vient d'annoncer que Diablo est repoussé et Overwatch 2 est repoussé. Si vraiment Activision avait autant d'emprise que ça et voulait imposer son modèle à la Call of Duty, ils auraient dit je n'en ai rien à faire, vous doublez la taille des devs, je m'en fous, vous enlevez tous les autres devs de tous les autres jeux, vous me sortez Diablo 4, Overwatch 2 en 2022. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est Bizarre, est assez grand pour s'auto-saboter tout seul. Et Toute l'histoire des communications pourries dont on a parlé là, tous les trucs, c'est tout seul Bizarre, comme un grand. Il n'y a pas eu besoin d'Activision pour faire des communiqués. Je le confirme. C'est tout seul, il n'y a pas de problème. Donc il faut vraiment pas croire. Oui, après il y a une stratégie de groupe, c'est le groupe Activision Blizzard King. Il y a quand même beaucoup d'indépendance de Blizzard par rapport à ce qu'ils font. Mais sinon, non, il n'y a pas l'œil de Sauron, Bobby Kotick qui nous regarde 1984 où il y a une caméra et on sait que Bobby regarde depuis ses bureaux à Santa Monica. Pas du tout. L'impact d'Activision, il est... voilà, je crois qu'en 2018, le plus gros impact, c'était qu'on avait Call of Duty sur Battle.net, quoi. Ça a été le plus gros moment de l'année où il y a eu le plus de discussions entre Activision et Blizzard. Donc... J'étais là, on lisait déjà, ça fait depuis longtemps que les gens disent voilà, c'est Activision, c'était mieux avant, tout ça, mais tu lis les trucs, tu fais franchement, comme emprise, c'est léger. Hein. Un jeu sur Battle.net, pouf, oulala, on se sent pas bien là, on se sent renfermé, les murs se rapprochent. Donc, non, je partage pas cet avis-là, qu'il y a une emprise. Oui, il y a une stratégie de groupe qui est dictée par Bobby Kotick. Mais qui je pense aussi qu'il y a un impact avec King aussi. Hein. King, on les oublie un peu, mais je pense aussi qu'ils reçoivent des directives aussi. Mais c'est des directives très haut niveau. C'est peut-être des objectifs financiers, c'est des objectifs de rentabilité. Je pense pas que Bobby Kotick qui connaisse super bien l'extension WoW pour dire par contre les gars, le contenu endgame de la dernière extension, là j'ai poncé avec mes potes, il en manque un peu quoi. Remettez bouchée double. Non, Bobby Kotick, sous-estimes il est bien Bobby. au-dessus de tout ça, donc il dit voilà, j'aimerais bien qu'on vende tant d'unités, qu'on ait tant de personnes, tant de MAU, donc monthly active users, de joueurs ce mois-ci. J'aimerais bien qu'on fasse tel type de profit. J'aimerais bien qu'on étale les sorties sur plusieurs années, comme ça on a des gens forts toutes les années et on peut se projeter financièrement sur plusieurs années. C'est plus ça qu'il va dire. C'est pas là, franchement, la dernière extension Hearthstone, c'est pas équilibré, les gars, c'est tout pété. Là, j'ai joué pas loup hier, j'ai gagné 5 ranks. Non, mais c'est pas ça la discussion, faut arrêter. Alors justement, pour les projets par exemple, tu en as parlé un petit peu, donc tu me fais des super transitions, c'est génial. Concernant justement, là, c'est très très récent, c'est tout neuf, avec l'annulation de la BlizzCon Online qui aurait dû se passer en début 2022, le report d'Overwatch 2. Alors d'ailleurs, j'ai vu plein de sites parler d'Overwatch 2 du coup annulé pour 2022, ça a jamais été dit, hein. C'est juste repoussé. Donc on ne sait pas si ce sera 2022 ou 2023, mais j'ai lu tout de suite les articles s'en servir de partout, ça commence à parler de pas pour 2022, ça n'a jamais été dit. Alors peut-être que ce sera le cas. Après, bon, j'imagine qu'ils ont fait un petit raccourci, mais c'était annoncé mi-2022 dans les meilleures projections Overwatch 2. Donc quand tu dis qu'il est repoussé, bien sûr, non, bien sûr, mais il y a plus de chances que ça soit côté 2023 bien sûr. que 2022. Après, bien sûr, ils mais peuvent mentir et sortir BlizzCon 2022, le jeu est dispo et là, tout le monde est là.
explosion, évidemment. Brain, machin, ça te permettrait de redorer le blason. Mais encore une fois, on voit mais au le vu de tout ce raccourci. qui se passe, tu l'as dit, Covid ralentit les cycles de dev, tout ce qui se passe en interne, les départs, tout ça, les restructurations, l'ambiance, et puis alors, on va pas se mentir, la productivité a dû en prendre un coup aussi côté dev, parce que tu te rends compte que il y en a pour certains qui ont dû se dire, ils se réveillent un matin en se disant mais je travaille dans une boîte de chiottes, tu vois, c'est pas que je le pense, mais c'est juste peut-être qu'il y en a certains qui se disent ça et qui se disent ça doit être dur de trouver la motive le matin de se dire allez. Ça fait 1 an et demi qu'on prend des crasses sur Overwatch 2, mais je vais aller faire mon boulot, le sourire à la banane, et puis allez, une autre journée de boulot. Donc j'imagine que la productivité est impactée aussi, donc je suis pas étonné que ça soit repoussé vraisemblablement 2023. Très bonne surprise si c'est fin 2022, mais plus 2023. Oui, il vaut mieux partir sur 2023 aussi, je pense. Sachant qu'il y a quand même très peu de chances, je crois, alors peut-être que je me trompe, mais historiquement, il n'y a jamais eu de sortie. Alors attention, écoutez bien l'intitulé, parce que je sais que tout de suite vous allez écrire non, c'est pas vrai, il y a machin qui est sorti en même temps. Il me semble qu'historiquement, aucun jeu Blizzard n'est sorti, on va dire 2 sorties de jeux Blizzard la même année. Tu as des extensions qui sont sorties la même année que la sortie d'un nouveau jeu. Mais pour le coup, il me semble qu'il n'y a jamais eu de sortie tout simplement de 2 jeux la même année. Peut-être que je me trompe, mais il me semble... Alors là, c'est une stat, je pourrais pas te challenger là-dessus, je te fais confiance. Peut-être que je me trompe, alors si c'est le cas, ce serait à mon avis vieux, pas récent, mais je peux me tromper. Et du coup, il y a de grandes chances que si Overwatch 2 sort en 2023, Diablo 4 sorte en 2024. Je vois pas vraiment les... Et comme tu l'as dit, c'est plus intéressant pour Blizzard de sortir un jeu par an. Après, s'il y a d'autres choses de prévues dans le pipe pour les années d'après, tu peux te permettre de peut-être changer les choses si tu as d'autres jeux qui sont prévus. Je sais qu'il y a d'autres jeux, il y a d'autres projets sur lesquels les équipes de dev travaillent. Il faut regarder les interviews qui sont données à la BlizzCon, notamment par le seul fondateur qui est resté, qui était parti et qui est revenu chez Blizzard. Il dit qu'il y a plusieurs jeux mobiles qui sont dans les tuyaux. Oui, ça c'est évident. Donc ça, bon, j'imagine que les joueurs là vont criser, mais donc il y a peut-être d'autres choses qui sont prévues pour ces années-là, peut-être sur des franchises aussi. Il y a peut-être des jeux qui n'ont pas encore été annoncés, même en interne, des jeux boîtes, enfin des jeux PC ou consoles qui sont peut-être aussi prévus, qui n'ont pas encore été annoncés parce qu'ils sont encore trop dans le développement. Donc ça se trouve, voilà, eux ils ont tout en haut, ils ont plus de visibilité là-dessus. Et peut-être qu'ils vont défaire à la règle en sortant 2 jeux sur l'année 2023. Écoute, Diablo 4, tu l'as testé, je crois, à la BlizzCon aussi. Le moteur avait l'air propre. Après, j'imagine que c'est une question de contenu parce que tout ce qui était partie tech pour moi avait l'air d'être là. Enfin, tu vois, les effets visuels, tout ça. Donc j'avais plus l'impression que c'était qu'il fallait maintenant mettre beaucoup de contenu, créer les quêtes, tout ça, ce qui prend énormément de temps. Mais moi j'avais l'impression que le jeu était quand même dans un très bon état, quoi. En tout cas de ce que j'en ai vu à la BlizzCon, et c'était 2019, quoi. Là on est 2021, donc il y a eu encore quasiment 2 ans, non même 2 ans qui sont passés, donc le jeu a dû avancer aussi. Donc je sais pas, c'est peut-être possible, peut-être que je me trompe complètement et que tu vois c'était un peu une démo décor de cinéma où faut pas regarder derrière parce que c'est du carton-pâte. Ça se trouve c'était ça, mais si c'est pas le cas, c'est quand même, le jeu m'avait l'air dans un bon état d'avancement. Parce que clairement, perso, j'ai été pas mal hypé, comme un petit peu Diablo Immortal. La plupart de ceux qui ont testé Diablo 4, globalement, ils sont plutôt... c'est d'autant plus frustrant de se dire que c'est repoussé parce que clairement, on aimerait mettre la main dessus. Donc Overwatch 2, c'est le même état un petit peu. World of Warcraft, moi personnellement, je suis peut-être un petit peu trop optimiste à la vision de certains, mais je pense que c'est une très bonne chose que la BlizzCon Online soit annulée pour World of Warcraft Shadowlands, parce que il y avait cette question et cette appréhension de est-ce que la 9.3 existera, puisque la 9.2 elle est confirmée, c'est la 9.3 qui est en suspens. Est-ce qu'on va connaître une World of Draenor avec une extension qui va perdre, qui va être, on va dire, amputée de son contenu. L'annulation et les annonces qui vont dans ce sens, même si la 9.3 n'est pas confirmée, ça sent plutôt bon, puisqu'ils disaient que voilà, ils veulent laisser le temps aux développeurs de pouvoir finaliser l'extension et tous les projets qui étaient prévus. Donc c'est chiant, c'est du retard, bien sûr, mais pour le coup, j'ai quand même l'impression que Shadowlands va pouvoir se terminer bien plus proprement que World of Draenor, en tout cas.
Et puis il y a une grosse volonté, on le voit dernièrement de l'équipe World of Warcraft de changer les choses, quoi. Il y a le Community Council, tout ça, ils ont changé des choses dans le jeu, même ce dernier patch là où ils ont fait des trucs vachement qui étaient, enfin des choses qui étaient demandées par la communauté. Donc, enfin maintenant je suis ça de loin puisque je suis ex-employé, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai désir de dire ok, maintenant on va écouter la communauté, on va arrêter de vous enfoncer des décisions dans le fond de la gorge et on va essayer de faire ce que vous voulez pour acheter votre confiance. Et ensuite, vous pourrez nous faire confiance qu'on sorte du contenu qui vous plaira par la suite. Donc, ouais, je le prends pas aussi comme une mauvaise nouvelle parce que je trouve que c'est un peu le truc shonen arc de rédemption, quoi. Là, c'est World of Warcraft, j'ai l'impression, sur la fin. C'est Illidan Légion. Voilà, et là-dedans, donc. Et encore une fois, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont vraiment passionnés, qui sont vraiment orientés joueurs, qui sont joueurs aussi des jeux. Euh, les gens veulent que les joueurs soient contents, quoi. Il y a que tout en haut qu'il y a cette vue finance de la chose, mais encore, même très haut, il y a beaucoup de gens qui pensent que si le produit est bon, il va marcher, et il va rapporter des sous. Donc il n'y a aucune volonté, même très très haut, de forcer les gens à sortir vite ou n'importe comment, ou de faire des modèles de monétisation agressifs parce que ils savent que sur le long terme ça fonctionnera pas et ça ramènera moins d'argent. Donc c'est une passe très très difficile pour l'entreprise. Je pense qu'elle ne reconnaîtra pas une fois qu'elle en sera sortie. Si elle arrive à en sortir, elle ne reconnaîtra pas avant au moins 10 ans parce que là c'est la tempête vraiment triangle des Bermudes, quoi. Ça se trouve, Blizzard en sortira pas de ce truc. Mais si elle en sort, ça sera que plus grande et il faudrait que les joueurs lui fassent confiance comme ils l'ont fait les 10 ans avant sur sa capacité à sortir des jeux qui plaisent aux petits et aux grands. Alors, il y a deux autres licences. Une qui me tient particulièrement à cœur, évidemment, c'est Heroes of the Storm. Et l'autre. Alors, je te laisse peut-être commencer par Heroes of the Storm. T'en penses quoi de la situation actuelle du jeu, de ce qui pourrait arriver? Et vu que c'est ta branche de compétences principale, même si t'en es loin depuis un moment maintenant, l'e-sport concernant Heroes of the Storm. Alors, plusieurs choses. Il y a. Pour le jeu en lui-même, j'ai aucune idée de la taille de l'équipe de dev à l'heure actuelle et s'il y a des. Et puis, Il y a beaucoup de mouvements en interne Mhm. aussi, donc des fois il y a des gens qui changent d'assignation mais qui ont toujours leur ancien intitulé. Donc ils sont attachés à un autre jeu, mais ou soit c'est stage, soit c'est de manière temporaire, ils bossent sur le jeu. Il y a toujours des joueurs. C'est quand je pouvais encore regarder, et le nombre de joueurs était. En tout cas, de ce que je voyais stable, je voyais pas de grosse chute de joueurs sur Heroes of the Storm. Donc, est-ce que tu as des il faut se estimations? dire, tu vois, la lueur des sports, la lumière au bout du tunnel que tu peux te dire, c'est que vu que l'équipe a réduite, mais que le nombre de joueurs est stable, si les revenus sont stables, tu vois, il y a un moment peut-être que ça inversera la balance décisionnelle à se dire, ah bah en fait, par rapport à l'investissement qu'on en met, on s'en sort, quoi. Enfin, on fait des revenus, donc ça sera pas dans 6 mois. Mais si il n'y a pas de problème côté player base et que les revenus sont toujours là, bah, t'es jamais à l'abri de relancer le truc. Voilà, il y a des jeux, ils ont une seconde vie. Le plus gros exemple, hein, c'est Fortnite, hein, qui à la base est un mode d'un jeu PvE, voilà, qui n'avait pas du tout marché. Et ça se transforme en un truc complètement fou. Mais Hearthstone, hein, Fortnite, chez Blizzard. Hearththone voilà, revit en Hearthstone ce aussi. moment. Enfin, hein, voilà, il y a plein de, même en interne, même chez Blizzard, il y a des exemples comme ça. Donc si ça continue, alors je sais pas si c'est une bonne lancée parce que j'ai pas accès aux chiffres, mais s'il y a des bénéfices et que bah, même avec investissement beaucoup moins, il y a des bénéfices, bah, il y a peut-être qu'en haut ils vont décider de remettre une pièce dans la machine. Ça, je suis pas à leur place, je peux pas le dire, mais en tout cas, je vois pas. Vu que c'est stable le nombre de joueurs et si les revenus sont stables, je vois là il y a vraiment aucun intérêt. Ça, ce serait même, je trouve bête de réduire l'équipe ou toi d'encore comment dire empêcher le jeu de continuer sur la lancée qu'il est. Donc c'est sûr qu'en termes de héros, il y en aura moins. De toute façon, même avant le resize, la réduction des effectifs de l'équipe Heroes en 2018, c'était déjà prévu que ça diminue en termes de héros.
il faut s'imaginer que de toute façon, c'était un logarithme népérien qui descendait et qui allait tendre vers à peu près le rythme de contenu qu'il y a sur League of Legends. League of Legends, il y a un, deux, ou je sais pas combien de persos par an, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est Même vers Dota, ça hein. que ça allait tendre, parce qu'on avait atteint une masse critique de héros, et on allait en rajouter petit à petit, mais il y avait plus besoin de rattraper. Donc quoi qu'il arrive, le rythme de production de ce côté-là allait être réduit. C'était sûr, c'était déjà acté même avant même que Heroes soit réduit. Donc si on parle côté e-sport, euh, l'e-sport chez Blizzard, même un peu avant le Covid, était un peu comme un poumon qui se rétracte. Parce que les deals se faisaient pas, la Overwatch League a eu une perte de vitesse, d'autant plus quand ils sont passés sur YouTube en exclusivité. Donc il y a un impact financier aussi, il y a un impact financier sur la ligue, donc il y a un impact, il y a un impact d'image aussi parce qu'il y a moins de viewers. Donc du coup il y a des discussions avec les propriétaires aussi qui j'imagine ne sont pas forcément très contents. Donc c'est vraiment là, voilà, ça se recentre, ça se rétrécit pour essayer de tout maintenir. Est-ce que ça va repartir dans l'autre sens, comme c'est cyclique? Voilà, peut-être que je sais pas si ça a été le cas pour League, mais des fois, toi, tu coupes des régions mineures, puis après, tu te rends compte que la scène regrandit et tu réétends, tu rouvres des ligues. Personne n'aurait donné cher de la peau de la LFL il y a quelques années. Et maintenant, ça serait aberrant de se dire, bah, on coupe la Ligue française pour Ligue. Donc, ce qui peut arriver dans les prochaines années, et je parle d'Heroes, mais ça peut être sur tous les e-sports. Hein. Tu vois, que si World of Warcraft, une extension marche super bien et que une grosse partie de cette player base elle est intéressée par l'e-sport, ça se trouve, World of Warcraft e-sport va repartir de plus belle. Donc c'est vraiment par rapport à l'engouement des joueurs et au résultat du jeu, quoi. Parce que c'est chez Blizzard en tout cas, l'e-sport est vraiment au prorata de la santé du jeu, quoi. Et- Donc, enfin, en tout cas, quand j'y étais, c'était pas dit noir sur blanc, mais quand tu regardes par rapport à la taille des jeux et à leur succès, c'est comme ça. Tu vois bien que StarCraft 2, il est plus soutenu entre guillemets du tout par le jeu. Le circuit a été externalisé à ISL. C'est ISL qui organise StarCraft 2, c'est plus fait en interne. Donc, c'est pas le cas pour Heroes. Il y a toujours le jeu est toujours soutenu officiellement, pas comme StarCraft 2 où là il y a vraiment juste les maps qui sont mis à jour. Il y a encore du contenu sur Heroes, comme tu l'as dit, c'est pas forcément des héros mais des reworks et autres, des balance patch. Donc vraiment, c'est impossible pour moi de donner une réponse tranchée parce que ça va vraiment dépendre de. C'est sûr que si tout le monde continue à dire le jeu est mort et les joueurs quittent de plus en plus le jeu. Bah ouais, enfin, je me souviens de la vidéo que Grubby avait fait en réaction de l'annonce. Il avait dit, bah moi je continuerai à jouer parce qu'il aime le jeu et que si les gens continuent à jouer, il n'y a pas de raison que ça coupe. Si ça ramène des revenus, pourquoi on couperait ça? Et je rappelle que d'un point de vue communautaire, l'e-sport d'Heroes n'a jamais été aussi mouvementé, j'ai envie de dire, depuis la fin des HGC. C'est impressionnant avec la CCL, avec la X-Cup de Kaldor, avec, bon, bah, moi j'ai un peu de retard, mais la Nexus Cup, le Heroes Launch, etc. Ça fleurit énormément au niveau communautaire. C'est simple. Enfin, même à l'heure actuelle, pour les organisateurs de tournois, c'est vraiment la merde parce que bah, chaque week-end, t'es en mode bah non, il y a ça, fais gaffe. Et la semaine prochaine, il y a ça. Du coup, quand est-ce qu'il s'arrête là? Ouais, mais il y a ça qui est derrière. Ah ouais. Je veux dire, 2019, j'avais pas de problème hein, pour poser une Nexus Cup, il n'y avait aucun problème. Hein, alors qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'on va pas s'en Voilà, plaindre. c'est Hein. une bonne chose et repartir tu vois, avec une scène grassroots, donc grassroots organique qui est super vivante, ça peut aussi tu vois avoir un attrait. Pour relancer la machine aussi, parce que si tu vois, bah tiens, c'est bizarre, ils font leur truc, ils ont des sponsors, pourquoi si nous on faisait un truc nous, on n'aurait pas des sponsors aussi, avec tout le soutien qu'on peut apporter, tu vois. C'est vraiment des décisions qui sont, voilà, je sais pas comment elles sont prises, je suis pas à leur place, j'ai pas leur mindset, je vois pas les choses comme eux. Moi je suis un passionné d'e-sport, donc tu vois, pour moi c'est un peu obligatoire l'e-sport.
Tu suis un peu d'ailleurs. Pour un jeu qui se veut compétitif, mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont d'autres points de vue et je suis pas à leur place malheureusement, donc je pourrais pas donner une réponse plus détaillée que ça. Est-ce que tu suis un petit peu d'ailleurs l'eSport Heroes actuel ou c'est compliqué? De très loin, parce que là en ce moment, je t'avoue que je suis complètement concentré sur Recherche. ma prochaine étape dans ma carrière professionnelle. En tout cas, bah, je te souhaite bon courage d'ailleurs là-dessus hein, pour pouvoir retrouver Merci. un emploi, puisque bah, tu n'es plus chez Blizzard avec bah, la fin de Versailles. Ça fait quand même maintenant quasiment 2 heures qu'on est en live, donc il va peut-être être temps de peut-être te répondre à quelques questions. Je suis désolé de... Ouais, vraiment quelques questions. Ouais, parce que c'est vous avoue, là, vraiment... je commence un peu à fatiguer. ouais, moi J'ai la aussi. voix qui meurt aussi. Je me lève demain. J'adore tout le monde. On va prendre quelques questions parce que vous avez été super patient dans le chat. Vous êtes restés jusqu'au bout. En espérant que ce ne soit pas des questions auxquelles on a déjà répondu. Sinon, on vous renverra vers la VOD. Mais si vous avez des questions autres, on est preneur. Et Je te laisse. ma Gagnère d'avoir fait ce discours-là. Ah non, mais t'as C'est à toi de le faire. Non, t'as totalement raison. Moi-même aussi, je suis fatigué. Mais et d'ailleurs, bien joué à toi parce que bon, moi j'ai un peu l'habitude des streams longs, mais toi pas forcément. Donc merci beaucoup de ton honnêteté, de ta franchise et tout simplement de t'exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Heroes tout au long de son existence d'ailleurs, et même avant sa sortie. Et beaucoup d'idées reçues aussi qui gangrènent Heroes depuis le début. Et la fin des AGC n'a clairement pas aidé au débunkage d'idées reçues. Donc voilà, si ça vous plaît, le jeu, n'hésitez pas. Il est très très bon. Hein. J'adore Heroes of the Storm, toujours. Du coup, je te laisse choisir en vrai la question. Je vais pas. C'est toi qui choisis. Pour l'instant, j'en vois pas là dans le chat qui apparaissent. Donc, eh bien. Ça part pas en game viewer, je suis désolé. J'ai un gremlin de folie, tout ça, mais là, pas ce soir. C'est mort. C'est mort de chez moi. D'ailleurs, Masters Clash, moi-même, je t'en avais parlé vite fait, mais c'était dommage. Enfin, moi, j'y ai pas pensé, c'est vrai, de t'inviter tout simplement pour le Masters Clash. Et tu sais, tu avais le Nexus Contest qui avait suivi un petit peu ton projet de Nexus Games, qui avait été la suite organisée par la communauté. Ouais. Et ce genre de choses, par exemple, si jamais tu étais invité à ce genre de LAN ou autre, ça te plairait de... Si c'est pas trop loin, oui, et que j'ai pas de contraintes à ce moment-là, professionnelles ou personnelles, pourquoi pas, oui. Moi, je suis toujours dispo. Bon, après, faut pas que ça se transforme en interview de 9h, tu vois, mais juste pour regarder quelques Game d'Heroes, oui, je suis pas contre. Hein, enfin, le jeu est toujours dans mon cœur, voilà, ça n'a pas changé. J'y joue forcément beaucoup moins parce que voilà, c'est difficile aussi. J'espère que les gens le comprennent. Que voilà, ça a mis un petit peu un coup quoi À tout le monde, je pense. dans la place qu'avait Blizzard dans mon cœur. Mais voilà, ce jeu représente une part importante de ma vie, de ma carrière et c'est une extrême fierté d'avoir pu faire partie de l'histoire de l'AGC et d'avoir pu le porter. C'était une opportunité, la chance d'une vie de pouvoir créer une ligue comme ça et d'avoir des événements comme ça de fou, d'avoir une communauté comme ça aussi engagée, tout ça. Donc je cracherai jamais là-dessus parce que c'était vraiment une chance extraordinaire. Je sais pas quoi dire après ça, hein. Je pense que tu as pas mal résumé la chose. Est-ce qu'il y a justement des questions concernant ton avenir professionnel? Pourquoi le projet Titan a été annulé et est devenu Overwatch? C'était un projet, portait bien son nom, titanesque en termes de vision et de ce qu'il voulait faire. C'était avant mon temps chez Blizzard, donc encore une fois je vais utiliser des suppositions et des choses qu'on m'a racontées, mais c'est que c'était un MMO avec une composante sociale, il y avait des choses à faire un peu comme, je sais pas, ce que j'en ai compris, comme des trucs à faire avec Farmville, des trucs tous les jours. Voilà, il y avait toute une composante de gestion de ressources un peu particulière. Et en fait, il y a cette Blizzard Quality, cette barre de qualité. Et un jour, dans une milestone du projet, ils sont assis, ils ont regardé, ils ont dit est-ce que ça correspond à nos attentes en termes de qualité? Est-ce que les joueurs vont aimer? La réponse était non. Ok, terminado. D'ailleurs, j'y pense. On a juste oublié un truc, c'est StarCraft, qui en ce moment est pas mal dans la période, je dirais, de Diablo du milieu des années 2010, avec une absence totale de projets, en tout cas public.
concernant StarCraft. Toi, tu penses quoi de StarCraft? Parce que c'est quand même un StarCraft 3, c'est quand même très compliqué, surtout que StarCraft, Voilà, bah, c'est surtout que les gens qui sont vraiment les gros devs de StarCraft sont partis, c'est Frost Giant. chez Dreamhaven et Donc, Frost Giant. voilà, il y a des chances que fasse un RTS, mais pas forcément StarCraft 3. Après, StarCraft, c'est une IP qui est super forte. Franchement, super forte chez Blizzard. Même à un moment, il y avait des rumeurs qu'il allait y avoir une série Netflix dans l'univers de StarCraft, tout ça. Donc, il y avait de la grosse volonté. Euh, je veux dire, pour l'instant, c'est compliqué de se projeter parce qu'effectivement, les jeux de stratégie, c'est pas la mode du moment. Ça l'a été pendant, voilà, il y a des années dorées. StarCraft, StarCraft 2, Warcraft 3, les Age of Empire en face, tout ça. Voilà, c'était le RTS, il y avait un gros potentiel dessus, il y avait un gros public. Là, c'est moins le cas en ce moment. Voilà, c'est plus les Battle Royale. Et C'est encore, cyclique hein, aussi. ça tombe, hein, les Battle Royale Voilà, aussi. ça descend parce que voilà, c'est cyclique et c'est la fin d'un cycle pour le Battle Royale. Est-ce que si le jeu de stratégie se remet un peu, reprendre attraction, ça se trouve, la StarCraft reviendra en jeu de stratégie, il reviendra dans un autre jeu. Je rappelle qu'il y a un projet qui a été annulé, c'était un projet de FPS un peu à la Halo dans l'univers de StarCraft. Donc il faut pas se dire que la franchise est limitée au jeu de stratégie. On a parlé, il y aurait pu y avoir une série télé, enfin, ou une série animée, j'en sais rien comment ils auraient fait ça. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Il faut pas voir les franchises uniquement de par leur historique. On l'a vu avec Diablo Immortal, ça peut changer de mobile, de device, ça peut passer du PC au mobile, ça peut être du multiplateforme. On voit des jeux comme Genshin Impact sur lesquels tu peux jouer sur PC ou sur console ou sur mobile et tu vois qui sont pas déconnants. Alors là, attention, hein, c'est le moment où tu effraies les vieux de la vieille, là, à ce niveau-là. Non, mais je dis pas, j'ai aucune info là-dessus, mais StarCraft, c'est tellement fort comme franchise. Enfin, je pense pas que ça soit abandonné. C'est parce que quand le jeu sort, on en vend. Enfin, je veux dire que ça soit StarCraft, StarCraft 2, les trois. Enfin, tu fais pas 2 extensions sur un jeu qui se vend pas. moi, C'est pareil pour Remastered, il a super bien marché. Il a été au-delà des espérances de mémoire en interne sur les. Donc, c'est pareil. Le financier qui regarde ça, il dit bon bah ça rapporte. Quand on en sort, on fait des wagons. Allez, une petite équipe là, mettez-vous dessus. Voilà, montrez-moi une maquette qui a de la gueule et puis je vous valide ça. Mais il faut juste voilà, avoir la bonne idée, l'équipe de dev qui a envie de se lancer sur un projet incubation comme ça. C'est des fois, tu vois, faut attendre des fois, mais peut-être que c'est déjà en cours, j'en sais rien. Sachant qu'il y a deux composantes très importantes, ça avait été une des politiques. Alors bien sûr, avec l'actualité, on peut se dire que ça a été remis en cause, mais à une époque, il était dit que la licence, on va dire Blizzard, fonctionne très bien. Hearthstone, c'est le jeu de cartes Warcraft à la base, hein, c'était Heroes of Warcraft à l'époque, Hearthstone. On a tout simplement World of Warcraft. Il y a eu, on aime ou on n'aime pas, War 3 Reforged. Donc la licence Warcraft se porte quand même plutôt bien d'un point de vue financier, d'un point de vue attente de public, etc. Il y a toujours du contenu Warcraft qui sort, quasiment une extension, c'est quasiment tous les 2 ans. Peut-être que Shadowlands sera la première justement à durer plus de 2 ans. Mais au niveau de Warcraft, c'est clair que ça se passe bien. Quand je dis bien, encore une fois, je sais que tout le monde va me tomber dessus. Quand je dis bien, c'est comparé à StarCraft. Voilà, il y a du jeu Warcraft qui sort. Il y a de l'actualité Warcraft. Diablo a eu une vague énorme de blanc avec la fin de Diablo 3, avec une extension qui aurait dû sortir qui n'est pas sortie. Du coup, elle a été mise en contenu gratuit. Enfin, une partie de ce qui avait été prévu est sortie en contenu gratuit avec Reaper of Souls, plus tard avec Reaper of Souls. Et en l'occurrence, Diablo, c'est vrai qu'il y a eu la traversée du désert. Et finalement, aujourd'hui, quasiment 10 ans après, Diablo Immortal, enfin, je vais commencer par Diablo 4, Diablo Immortal, Diablo 2 Resurrected, et on sait, encore une fois, sauf si elle a été annulée, mais on n'en a pas eu d'infos, et du côté de Netflix, ils avaient relancé le truc, il y a une série Diablo qui est en préparation. Peut-être qu'elle sera annulée, il y a plein de projets parfois qui sont annulés, je crois qu'il y avait des chiffres, c'était 50% des projets parfois sont annulés chez Blizzard, et sans qu'on en entende jamais parler. Donc c'est la licence Diablo, ils arrivent, ils font voilà, ça c'est Diablo, et on en ressort partout. Donc il y a potentiellement des chances, et ils avaient dit qu'ils voulaient faire ça avec les 2 autres licences, Diablo, StarCraft.
problème, c'est que StarCraft à l'heure actuelle, non, c'est cyclique, il faut le temps que ça revienne au goût du jour et que faut être patient malheureusement. voilà, des fois, tu vois, l'Heroic Fantasy est plus à la mode. Toi, on aurait pu croire qu'il y aurait eu un bon timing avec les Game of Thrones et autres. Tu aurais dit, on aurait pu sortir à ce moment-là. Il y a des moments, c'est plus le futuriste qui est en avant. Donc peut-être que si une vague futuriste revient à la mode de manière générale dans la culture, bah, ils se diront, bah, c'est le moment de ressortir StarCraft. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu au gré de l'évolution de la culture mondiale. Et pour tous les gens qui posent des questions sur les jeux, je suis au courant de production en cours sur les franchises, tout ça, mais je pourrais jamais Ah vous oui, confirmer ça. c'est logique en fait. C'est- C'est Enfin, je vais logique. pas risquer un procès à plusieurs millions de dollars pour vous faire plaisir. Voilà. Non, Ça mais n'arrivera pas. c'est juste Désolé, logique. je vous aime, mais non. C'est juste logique. Et donc, dernière question, promis. Parce que là, je pense qu'on t'a pas mal. Tu as déjà été extrêmement endurant et merci encore. Tes projets, du coup, professionnels, ça peut permettre aussi. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions sur est-ce que tu veux continuer de bosser dans l'e-sport? Qu'est-ce que tu recherches actuellement comme emploi, justement? Je suis pas limité à l'industrie du jeu vidéo ou de l'e-sport. Si j'ai l'occasion de rebosser dans l'e-sport avec grand plaisir, c'est sûr. Après, ça reste un écosystème qui est une fraction du gaming, donc il y a forcément moins d'offres. Mais là, en ce moment, j'ai pas mal de pistes sérieuses sur l'industrie dans le gaming. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Certaines dans l'e-sport, d'autres non. D'autres même carrément dans d'autres industries. Euh, voilà, j'ai beaucoup de prétendantes, mais pour l'instant, personne m'a invité au bal. Donc j'espère voilà, que je vais mettre mon plus beau costume et je vais espérer qu'on m'invite. Après voilà, je suis employé depuis mi-août, donc c'est encore un peu frais, mais j'aimerais bien retrouver rapidement de me remettre à cheval. Voilà, si l'occasion de faire l'e-sport sera avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Fabien. 9 heures quasiment de tête à tête. J'espère que. Enfin, merci. Enfin, vraiment, 9 heures, je crois que. Enfin, je sais pas, je pense pas que ça s'est fait. Mais merci énormément du coup d'avoir pu donner tes insights, on va dire, tout simplement ton point de vue et de ce que tu connais, ce que tu as pu voir et ton expérience chez Blizzard. C'est juste de l'or en fait. Hein. C'est juste de l'or dans un milieu où il y a plein de on-dit, etc. C'est juste extrêmement intéressant de ta part. Vous pouvez le suivre, bah, vous avez son Twitter tout simplement là, donc vous pouvez également bien sûr le suivre sur Twitter. N'hésitez pas à faire un coup de coude à Riot ou autre si jamais ils embauchent pas mal d'anciens de chez Blizzard, on sait jamais. mais merci encore à toi Fabien, c'était exceptionnel de t'avoir comme ça en libre antenne, donc merci énormément. Ah ah allô. Bon, je crois que ça a coupé, mais bah, du coup, dans tous les cas, ça a tenu, ça a tenu jusqu'au bout. Tout à l'heure, ça avait bugué. Allô, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Non, ça a bugué. Ça a bugué. Bon, bah, c'est pas grave. En attendant, il y a eu un freeze. Oui, la freeze, je pense qu'il y a eu. Il y a eu coupure tout à l'heure, il y avait des petits soucis déjà, il avait réussi à tenir. Il était non mais il est pas parti comme ça, hein. C'est pas le genre, c'est qu'il y a eu un souci je pense au niveau de la connexion. Hein, Discord en ce moment est pas mal en PLS, hier on l'a vu quand on était en train de faire du donjon. Donc merci énormément. Ah, c'est bon, t'es revenu. Retour, mon internet a décidé de reboot. Tu peux le dire, hein, tu peux le dire que c'est Bobby en fait hein, qui t'a appelé. Il est super fort, il a rappelé là, vraiment. You need to stop. Il a le bras long, hein. Il a le bras très long. Hein. Le tentacule. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés. C'était peut-être un petit peu long. Vous aurez l'occasion de voir ça en VOD pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre. C'était super intéressant. Et puis bah, continuez comme ça, continuez à jouer. Essayez de ne pas être trop ferme dans vos propos. Ne pas oublier qu'il y a des humains. Vis-à-vis de Blizzard, voilà, il y a des humains derrière et bien souvent ce ne sont que des messagers. Donc c'est pas eux qui sont derrière la décision, donc on essaye de garder ça en tête. Mais du coup, comme dirait Kevin, I'll see you in the Nexus. Merci beaucoup Fabien et bon courage professionnellement à toi. J'espère que tu retrouveras très rapidement un emploi.
Plein de bisous, plein de bonnes choses et encore une fois, au plaisir de te retrouver tout simplement. Bonsoir à tous, bye bye.